Ma vie, ma Tunisie. Témoignage du beau-frère de Salah Karkar, ex-dirigeant d'Ennahda. Écrit par Massine Kevin Labidi. Livre sponsorisé par MCAN. Mouvement du changement d'Afrique du Nord. Site web, mcantimes.com. À l'infini. Notice. Les émotions et les espoirs d'une expérience personnelle aussi extraordinaire et bouleversante que celle que vous vous apprêtez à découvrir dans les pages qui suivent. Ma vie, ma Tunisie. Témoignage du beau-frère de Salah Karkar, ex-dirigeant d'Ennahda et ancien adepte du schisme, est un récit poignant et profondément troublant qui nous plonge au cœur d'une réalité bien trop méconnue. Ce livre relate ma vie au sein d'une mouvance islamiste mahdiste en Iran entre 1983 et 1990. À une époque où le monde était en proie à de nombreux conflits et bouleversements, cette expérience personnelle a pris une dimension incroyablement intense et dévastatrice. La montée en puissance des ayatollahs en Iran à partir de 1979 a vu naître une machine de guerre sacrée préparant le retour du Sauveur, selon les préceptes chiites mystiques. C'est un avertissement éclairé sur les dangers qui menacent l'humanité en raison des plans et des objectifs de ces mouvements mahdistes. Souvent restant dans l'ombre, ces mouvements se fondent sur des textes sacrés et poursuivent un plan à court terme et à long terme pour imposer leur vision du monde à l'échelle mondiale, au nom d'Allah. Tous ces mouvements s'appuient sur les mêmes textes sacrés et œuvrent pour atteindre des objectifs qui, bien que pouvant varier dans les détails et les méthodes, convergent vers un objectif commun: dominer le monde sous la bannière de l'islam. Leur stratégie ne recule pas devant l'idée d'anéantir les 2/3 de l'humanité et de faire couler le sang jusqu'aux genoux, car ils estiment que le sang triomphe toujours de l'épée, pour autant que le tiers restant soit en accord avec la volonté divine. Je vous guiderai dans les méandres de cette réalité complexe, où les croyances religieuses se mêlent à des ambitions politiques et idéologiques. Vous découvrirez comment ces mouvements se propagent, influencent et cherchent à déstabiliser des régions entières, tout en manipulant les populations musulmanes qui sombrent dans l'obscurantisme de l'ignorance. À travers ce récit exceptionnel, vous comprendrez les enjeux qui se cachent derrière les discours religieux et les ambitions de pouvoir, ainsi que les conséquences désastreuses que cela peut avoir sur notre monde. Je vous invite à travers ce livre à découvrir la face cachée de l'islam, en particulier l'iceberg du schisme iranien qui exploite les sentiments religieux pour étendre son influence, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Europe, ainsi que dans le reste du monde. Ce témoignage est un exemple vivant de l'infiltration iranienne chiite au sein des mouvements islamistes, visant à déstabiliser les États et à infiltrer les populations du monde musulman, avec pour objectif de devenir la force dominante partout. Ils cherchent à agir en un seul coup pour détruire ce qu'ils appellent l'alliance judéo-chrétienne satanique. Ma vie, ma Tunisie est un appel à la vigilance, un cri du cœur pour sensibiliser le monde aux menaces insidieuses qui pèsent sur notre civilisation. J'espère que ce témoignage contribuera, ne serait-ce qu'un peu, à la lutte contre le danger que représentent les ayatollahs chiites iraniens pour nos pays, nos populations et nos acquis humains. Vous ne ressortirez pas indemne de cette lecture, mais vous serez incontestablement plus conscient des enjeux qui nous entourent. Bonne lecture, et que la lumière brille toujours au-dessus des ombres. Dédicace. Je dédie ce livre à la reine Amazigh Tadmout, décapitée par l'occupant arabo-islamique pour son combat pour la liberté et la dignité. À ma défunte mère, pour sa patience et sa lutte pour la réussite de sa progéniture. À mon défunt père, avec toute mon estime et mon respect. À mes enfants, avec ma profonde affection et mon amour. Dédicace spéciale à Madame Shiraz Rahal, une femme extraordinaire sans qui ce livre n'aurait jamais vu le jour. Nos sincères remerciements pour sa relecture attentive et sa correction précieuse du contenu. Avant-propos. Je suis né à Tunis, dans une famille musulmane traditionnelle de 9 enfants, pareil à n'importe quel autre. J'ai gardé de mon enfance des souvenirs paradisiaques, mais j'ai perdu très vite la légèreté d'esprit propre à cet âge. Avec le recul, je constate que j'en ai été privé par les 5 années d'enfer qu'a vécu ma famille, livrée à l'infiltration islamiste entre 1975 et 1980. Ce bouleversement, qui m'a marqué pour le reste de ma vie, préfigure ce qu'a vécu la Tunisie en 2011. En effet, ce qui arrive au niveau d'un pays arrive aussi au niveau d'une ville,
d'une famille, d'un individu. Nous sommes l'histoire, souvent à notre insu. Il me semble important aujourd'hui de témoigner de cette descente aux enfers et de porter au grand jour mon vécu dans la mouvance islamiste. Je décrirai les mécanismes et les méthodes qui ont conduit ma famille à adhérer aux théories islamistes, ses hésitations, ses déchirements, son éclatement. Puis, je raconterai mon histoire personnelle dans les raies d'un mouvement chiite international à l'idéologie messianique, qui continue aujourd'hui d'œuvrer en toute impunité après avoir transféré ses bases de l'Iran vers la Syrie et l'Irak. Mon objectif est de dénoncer la stratégie d'attaque islamiste à travers l'exemple de ce réseau d'élites chiites, la ligne Risali, Al-Khat al-Risali. Ce réseau ne diffère pas d'autres mouvements islamistes qui exploitent une jeunesse candide en quête d'identité. Je le prends comme exemple car j'en connais toutes les ficelles, idéologies et façons d'agir, ayant été un membre actif. Depuis que je me suis libéré de son emprise, je ne cesse de souligner le danger que représentent ces mouvements. Je crois qu'il est urgent que le monde actuel prenne conscience du pouvoir des réseaux islamistes qui manipulent un public ignorant de l'histoire réelle de l'islam, en utilisant un double langage et en misant sur une pluralité de méthodes. Cela va du prosélytisme dans les activités associatives au terrorisme physique, intellectuel et politique, en passant par la censure, la négation du droit à la différence et l'imposition d'un modèle de pensée unique au nom d'Allah. Les musulmans, du plus radical au plus pacifiste, ont en commun un rêve formulé dans le Coran, sourate 21, les prophètes, verset 105. Et nous avons en vérité écrit dans le Zabur, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que mes bons serviteurs hériteront de la terre. Chaque école, secte ou mouvement islamique se considère comme le bon serviteur d'Allah, qui suit le droit chemin à travers l'obéissance à ses règles. La terre promise, dont il est question, s'interprète de différentes façons selon les exégètes. Il peut s'agir du monde terrestre en général, de Jérusalem en particulier, ou du paradis promis aux justes après leur mort, comme l'enseignent les traditions pré-islamiques. Cependant, les islamistes débordent résolument la dernière interprétation. S'ils combattent la mondialisation issue du monde occidental, ce n'est pas par amour de l'humanité, mais bien parce qu'ils croient détenir la vérité absolue sur ce verset. Selon eux, l'islam est destiné à soumettre le monde terrestre. Cette volonté de puissance, alimentée par une persuasion aveugle, use d'une stratégie féroce que l'on découvrira au long de ce livre. L'islamisme infiltre les mouvements d'opposition interne, les nationalismes arabes et l'opposition à l'Occident dans les pays du tiers-monde. Le recrutement sauvage de futurs islamistes ou pro-islamistes se fait à l'échelle internationale et partout, dans les familles, la rue, les institutions publiques et privées, sur Internet. Il touche essentiellement des jeunes livrés à eux-mêmes, avides de se conformer aux préceptes d'une autorité sacrée, faute d'avoir été protégés par une tutelle parentale, familiale et sociale efficace. Ce recrutement vise des individus faibles psychologiquement, en échec dans leur vie, illuminés, ou encore assoiffés de pouvoir, d'argent ou de considération. Le but de ce recrutement est de contrer l'impérialisme judéo-chrétien qui opprime les faibles. L'islamisme se présente comme un secours pour ces opprimés et prétend les libérer en leur imposant son propre impérialisme islamiste à travers sa culture et son mode de pensée. Je considère comme primordial que nous nous mobilisions, que ce soit les gouvernements, le tissu social ou les individus, pour faire face à ces personnes qui, au nom d'Allah, ne commettent rien d'autre que des crimes, contre eux-mêmes en premier lieu, contre leur société et l'humanité en second lieu. Leurs supérieurs dans la hiérarchie islamiste les exploitent. Ils ne leur inculquent la peur du châtiment divin que pour parvenir à leurs propres fins politiques et personnelles. Écrire après toutes ces années est un effort auquel me pousse la situation insécuritaire internationale, une conséquence de l'enchaînement des événements depuis l'attentat du 11 septembre 2001 aux USA. La colère des peuples qui a jailli du soulèvement tunisien le 14 janvier 2011, les révoltes qui se sont succédées dans plusieurs pays, l'Égypte, le Yémen, la Libye, la Syrie, la création de l'EI, État islamique, en Irak et en Syrie, sa défaite, la montée en puissance de l'hégémonisme arabe caché derrière l'islam, et en particulier derrière la tendance chiite iranienne, la perte d'identité et la décadence gravissime des peuples arabes qui ont été arabonisés de force et colonisés au nom de l'islam arabe. Enfin, la restriction générale des libertés et la montée des partis politiques conservateurs pro-nationalistes et pro-confessionnels en réponse au terrorisme islamiste dans le monde, comme en Amérique avec l'arrivée de Donald Trump.
Ce livre vise à mettre en garde les jeunes contre la spirale infernale dans laquelle ils s'engagent à l'aveuglette et dont ils auront tant de mal à s'extirper ensuite. J'espère que ce témoignage retiendra certains lecteurs sur une pente désastreuse et permettra aux autres de comprendre le côté obscur de l'islam et la réalité menaçante des desseins islamistes. Nous devons impérativement tendre la main aux jeunes exclus de la société, entendre leur histoire, les aider à construire leur vie, leur redonner goût et espoir, pour qu'ils ne soient pas la proie de ces ennemis de l'humanité. Leur réhabilitation est de l'intérêt général. Cette œuvre expose aussi mon humble avis sur les conflits internationaux, où l'islam joue un rôle central. Ces rivalités provoqueront une catastrophe d'envergure mondiale si des mesures d'urgence ne sont pas prises pour les désamorcer. Espérons que les pays développés, qui prônent la laïcité, la liberté, l'égalité et l'humanité, soutiennent les libres penseurs loyaux à leur pays, plutôt que les dictateurs qui cherchent des accords avec eux pour servir leurs propres intérêts. Qu'ils apportent une aide positive aux pays sous-développés pour parvenir à la civilité et au modernisme, sans exiger qu'ils se soumettent à leur système économique ou politique. En effet, le développement de ces pays est l'intérêt de toute l'humanité. À travers ces pages où je tisse mon vécu, je souhaite faire comprendre la distinction entre l'islam proprement dit et l'islam orthodoxe. J'appelle à une prise de conscience des droits à la différence, à la diversité et à la liberté. Cette nouvelle écriture est également justifiée par mon insatisfaction après une première publication de ce témoignage. J'ai commencé la première version en arabe en 1987, pendant ma détention à l'arrivée au pouvoir de Ben Ali. C'est en 1990, une fois revenu en France depuis la Syrie, que j'ai décidé de livrer mon expérience au lecteur avec toute la colère d'un cœur blessé qui refuse de renoncer. Étant donné que ma vie était instable, je ne pouvais pas publier seul. Avant de me retirer en Tunisie puis au Maroc, j'ai confié cette mission à l'une de mes sœurs, croyant qu'elle transmettrait fidèlement ce témoignage. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. La version française éditée en 1997 chez Flammarion, sous le titre « Karim, mon frère ex-intégriste terroriste », s'est éloignée du message que je voulais faire passer. Les informations y ont été manipulées et interprétées pour servir des intérêts politiques et personnels. Cette fois, j'ai décidé de ressortir ce témoignage sous mon propre nom et à la première personne. J'ai supprimé tout ce qui ne venait pas de moi et qui n'avait rien à voir avec mon expérience, mon caractère et mon objectif, la dénonciation de l'islam politique. Je tiens à préciser que ce témoignage est autobiographique. Il s'agit de mon propre vécu et de mon point de vue personnel. Les autres personnages ne sont présents que dans la mesure où leurs actions participent à l'histoire, et je me contente de citer les personnalités publiques de l'époque sans autre intention. Peu importe les conséquences fâcheuses que cela pourrait entraîner pour moi, si le fait de m'exprimer à haute voix contribue à la paix dans le monde. Comme on dit, la terre est ronde et le soleil est pour tout le monde. La joie est invincible. Nous devons y croire pour accéder à des jours meilleurs pour l'ensemble de l'humanité. Une enfance chaotique. Mon histoire prend racine dès ma naissance. Une trajectoire se dessine, prenant un tournant inattendu à l'âge de 3 ans avec un accident de voiture. Le fragile équilibre de mon univers est secoué et un voile d'autisme s'étend sur ma réalité. Les sensations s'intensifient, les sons deviennent des mélodies envoûtantes et les interactions sociales se transforment en énigmes captivantes. Mes parents, pris dans leur propre tourmente relationnelle, affrontent des défis imprévus. La présence rare de mon père creuse un vide en moi, malgré la fratrie nombreuse qui m'entoure. Mais ce n'est qu'un élément du puzzle complexe. L'infiltration de l'islamisme dans ma famille ajoute des strates d'angoisse à mon monde troublé. L'école, jadis un lieu d'apprentissage, devient un champ de bataille où je lutte pour me comprendre. Tandis que le chapitre atteint son point culminant avec un déménagement radical en France, nouveau pays, nouvelle culture, nouvelles appréhensions, il se clôture dans une dualité d'excitation et d'appréhension. Ce prélude annonce les aventures et les défis à venir dans ce récit de résilience, de croissance et de transformation. Mes origines. Les rêves et la prémonition ont toujours tenu une place considérable dans les familles d'Afrique du Nord. Mon enfance a été bercée par la parole des contes millénaires, par les légendes, les remèdes de bonnes femmes, l'interprétation des signes. Ma grand-mère, chez qui nous vivions tous, ne quittait jamais la tenue vestimentaire traditionnelle tunisienne. Elle était de petite taille, mais on ne le remarquait pas. Au milieu de son visage doux et rond, ses yeux étaient comme 2 anges qui lisaient en vous-même ce que vous vouliez cacher.
Son regard était chaud et affectueux lorsqu'il s'agissait d'écouter un enfant, vif et perçant, quand elle s'apprêtait à donner son avis, le portant toujours au loin, vers ce point de fuite où les destins se rejoignent. Elle racontait volontiers ses souvenirs d'enfance avec une verve digne des contes des Mille et une nuits. Elle s'exprimait le plus souvent dans un langage imagé, mêlé de traditions et de métaphores, et tout auréolé de visions extralucides. Elle sentait les choses même si elle n'avait pas le pouvoir de les définir. Il suffisait qu'elle jette les yeux sur la façade d'une maison pour connaître aussitôt l'histoire des gens qui l'avaient habitée. Elle me faisait penser à un monument qui aurait assisté aux multiples péripéties des siècles, des gestes les plus infimes aux faits les plus éclatants. Cette impression peut paraître curieuse, mais chacun a sûrement ressenti à un moment donné chez un de ses ascendants cette dimension magique et intemporelle qui en fait une personne illustre et infiniment respectable. Née en 1910 à Tunis, ma grand-mère était issue d'une famille juive marocaine convertie à l'islam qui avait migré de Fès vers la Tunisie au XVIIIe siècle. Sa mère avait été la cuisinière du bey de Tunis. Elle était divorcée avec 2 filles quand elle connut mon grand-père, et ils se marièrent par amour. Mon grand-père maternel, né à Tunis en 1903, était d'origine turque. Son père, un juif converti à l'islam, était venu de la ville d'Izmir pour y travailler comme comptable à Tunis. Il aimait les plaisirs simples de la vie, comme par exemple fumer le narguilé la nuit en admirant les étoiles. Je ne l'ai jamais vu se mettre en colère, et son sourire était toujours franc et entier. Ce qui importait pour lui, c'était de profiter de la vie sans se soucier du lendemain. Sa devise, ce qui est acquis, pourquoi craindre les tourments que le futur pourrait réserver, alors que chaque instant qui s'écoule est une source de bonheur. Son corps sec comme une liane tressée se déplaçait avec une fluidité remarquable, évitant les obstacles comme par enchantement, et atteignant son but aussi sûrement qu'un ruisseau rejoint le fleuve. On aurait dit un aveugle conduit par la main d'un ange. Pour lui, l'univers formait un grand tout. Les personnes ne pouvaient être dissociées de la vie, ni les plaisirs des lieux où il se révélait. Telle était sa philosophie. Mon père, natif de Boussalem près de Djandouba, était issu de riches propriétaires terriens. Il était d'une extrême discrétion sur sa famille et ses origines. Avait-il décidé d'effacer ce passé de sa mémoire? Il est vrai que sa vie avait commencé de façon tragique. Sa mère était morte en le mettant au monde, le 28 mars 1928. Son père rendit son dernier souffle peu d'années après, laissant 4 orphelins. Le garçon et ses 3 frères aînés furent alors adoptés par leur oncle, le doyen de la famille, qui récupéra l'ensemble du patrimoine comme le voulait la coutume à la campagne. Les tuteurs avaient alors le droit de céder les enfants à leur charge à de riches familles adoptives en contrepartie d'argent. Dans le cas de ces garçons, on s'en débarrassa pour les spolier de leur héritage. Ils furent donnés à une famille d'origine turque de Tunis comme Kamessa, garçon à tout faire. Le patriarche qui les avait adoptés leur enseigna la fabrication du textile. L'aîné des 4, le plus proche de ce père adoptif, lui vouait une grande admiration et ne rechignait pas à la tâche. Le deuxième ne brillait d'aucune qualité particulière. Il n'était pas méchant, mais s'exprimait peu, regardant le plus souvent le bout de ses chaussures avec un détachement presque surnaturel. Il n'ouvrait la bouche que le strict nécessaire. Le 3e s'engagea dans la résistance et mourut pendant la guerre d'indépendance. Le 4e, mon père, était un garçon indiscipliné. Il donna beaucoup de fil à retordre à son père adoptif. Sous le protectorat français, l'éducation était réservée à une élite très restreinte des grandes villes. Mon père était illettré et en souffrait. Les lumières de la capitale l'ensorcelaient. Il était attiré par l'inconnu et se laissait sans cesse entraîner dans des aventures au lieu de rentrer à l'heure dite. À l'âge de 20 ans, il fuguait, passait ses nuits dans les rues de Tunis et menait une vie déréglée. Il fumait et buvait, ce qui est contraire à la religion. Sans doute s'adonnait-il à d'obscures tractations dans les arrière-salles des tripots. Il fréquentait lors de ses escapades nocturnes le cousin de son père adoptif, qui l'accueillait souvent chez lui dans la Médina et qui deviendrait son beau-père. Ils s'entendaient bien tous les deux car ils aimaient jouir des plaisirs de la vie. Cependant, ils s'opposaient sur un point important. Si mon grand-père maternel appréciait les douceurs de l'existence, il savait aussi respecter son prochain, alors que mon père n'avait qu'une piètre capacité d'écoute. Grand-mère éprouvait de la pitié pour ce garçon déraciné qui n'avait pas connu ses parents, qui avait quitté sa campagne natale et qui vivait à Tunis comme un exilé. Il devint un intime de la famille et s'employa par tous les moyens à rendre service, jusqu'à ce qu'on lui permette de s'installer à demeure. Il fut alors adopté comme un membre de la famille, à part entière.
Un mariage forcé. De l'union de mes grands-parents naquirent un garçon et une fille. La fille, Wassila, hérita de la force de caractère et des talents de cuisinière de sa mère. Née le 6 mai 1938 sous le protectorat français, elle fit ses études chez les Pères Blancs, dont la qualité de l'enseignement était alors réputée. Là, elle apprit entre autres la couture et la broderie. En matière de broderie, elle était une experte. Elle créait de véritables œuvres d'art qui faisaient sa réputation dans tout le quartier de la Médina de Tunis. C'était un travail, mais aussi une passion, une façon de se recueillir à travers un labeur qui exigeait autant d'application que d'adresse. À l'adolescence, la beauté de Wassila était resplendissante. Grande, élancée, la bouche charnue, aussi appétissante qu'un fruit mûr, elle semblait n'avoir pas conscience de ses charmes, ce qui la rendait d'autant plus désirable. Très jeune, elle tomba amoureuse d'un cousin du côté paternel. Son amour pour ce garçon avait tous les grains et la violence d'une passion démesurée et sincère, comme on en connaît peu, qui imprègne l'esprit et le corps pour la vie. Cela aurait pu être une belle histoire d'amour, un exemple de vie radieuse pour tous. Malheureusement, ma grand-mère s'interposa. Elle soupçonna très vite cette relation, et elle s'y opposa sous prétexte que ce garçon n'avait pas d'avenir. C'était une nature légère et folâtre, et elle ne voulait pas confier sa fille à quelqu'un qui ne pensait qu'au plaisir. Pour elle, il n'y avait pas à hésiter. L'époux de sa fille, ce serait son protégé à elle. Les raisons qui plaidaient en faveur de ce dernier tenaient en 3 mots. Premièrement, c'était un homme fait, de 10 ans plus âgé que sa fille. Deuxièmement, il avait presque été élevé par la famille, et ma grand-mère disait toujours qu'une personne que l'on connaît vaut 1000 fois mieux qu'une personne qu'on ne connaît pas. Troisièmement, il respectait ma grand-mère et exécutait tous ses ordres. Elle ne cessait de le répéter à sa fille. « Épouse-le, tu feras une bonne action. Tu le sortiras de la débauche. Grâce à toi, il trouvera la bonne voie. Tu feras de lui un homme. » Lorsque mon père lui demanda la main de sa fille, elle la lui accorda sans hésiter. Malgré le refus acharné de celle-ci, elle força cette union, si bien qu'ils se marièrent au début des années 50. Mon père entrait dans sa 25e année. Ma mère avait 14 ans. Comme elle était mineure, mon grand-père, qui ne refusait rien à son épouse, signa le contrat de mariage de sa propre main sans que leur fille puisse donner son avis. Le mariage forcé est monnaie courante dans l'islam orthodoxe, surtout quand la mariée est une enfant. Cet acte criminel et humiliant est une tradition restée vivante dans plusieurs pays musulmans. Il suit l'exemple du prophète de l'islam, qui épousa Aïcha à 54 ans, alors qu'elle avait seulement 6 ans et qui consomma ce mariage quand elle atteignit 9 ans. Bourguiba combattit cela. Il fixa dans la constitution tunisienne l'âge du mariage à 18 ans pour la femme comme pour l'homme. Au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu'en vertu d'une autorisation spéciale du juge, qui ne l'accorde que pour des motifs graves et dans l'intérêt bien compris des 2 futurs époux. Le consentement du tuteur et de la mère est également requis pour les mineurs de moins de 18 ans, par exemple dans le cas d'un viol où la jeune fille tombe enceinte. Une loi inspirée de la charia islamique relaxe alors le violeur s'il épouse sa victime. La fête dura 3 jours et 3 nuits consécutifs à la Médina. La mariée s'était parée d'une robe noire pour exprimer son refus et sa tristesse. Le haut des hanches était ceinturé, laissant ressortir la courbe des reins dans un mouvement plein de volupté. Des bracelets en or tintaient à ses poignets. Leur musique caressait les cœurs, comme le clapotis d'une fontaine atténuée par un coussin de mousse. À son cou, un collier de perles achevait le sacre émouvant de la mariée. Les invités riaient, leurs chants emplissèrent l'atmosphère, leurs danses les rendaient ivres, légers, loin des soucis, leur faisant redécouvrir les charmes de l'innocence. Wassila, pendant tout ce temps, s'efforçait de refouler son désarroi. Sur les photos du mariage, son sourire composé cache mal sa détresse. Son visage est d'une tristesse incommensurable, telle que j'en frémis encore en m'en souvenant. On dirait qu'elle vient de perdre son âme, qu'un tourbillon funeste l'a emportée pour l'égarer dans une région inconnue et hostile. Elle pleura, tant qu'on fut obligé de la maquiller 3 fois de suite. Comme elle dut détester cette cérémonie interminable. D'un coup, sa vie future se déroulait devant ses yeux comme un mauvais rêve. D'un coup, elle envisageait le pire, les moments intimes qu'il faudrait partager avec son époux en masquant son aigreur, les renoncements consentis au prix de l'humiliation, les sacrifices incessants. D'un coup, elle voyait se refermer toutes les portes et sombrer ses espoirs d'un bonheur dont elle n'est pas à rougir. Quand il m'arrive de regarder les photos de famille, je continue d'être frappé par sa métamorphose après ses noces. Elle avait perdu son éclat. Ce n'était plus cette jeune femme au regard vif et clair, à la taille fine.
Son visage s'était comme éteint, sombrant peu à peu dans une défaite sentimentale dont elle ne parvenait pas à se redresser. Toutefois, derrière ce masque, on sentait qu'un rien aurait suffi pour raviver la grâce d'antan. Le jeune couple s'installa chez ma grand-mère. Les premières années de vie commune se déroulèrent comme tout le laissait présager. Mon père persista dans sa vie de célibataire. Il sortait à longueur de temps. Ayant quitté sa campagne pour devenir un homme de la capitale, il se voyait un peu comme un héros. Grand sportif, un crack en gymnastique, il entraînait avant l'indépendance les résistants dont il faisait partie, et après l'indépendance, il continua de remplir cet office pour l'armée officielle tunisienne sous de Bourguiba. Son hobby le plus cher était la photographie. C'était un photographe de stature professionnelle, un génie dans cet art. Il avait aussi une vie professionnelle bien remplie. Connaisseur et doué dans le domaine du textile, il s'était spécialisé dans la production de la soie, et il gagnait largement sa vie. Mais il ne contribuait pas aux dépenses de sa famille. Il employait tout son argent ailleurs pour ses plaisirs personnels. Il se souciait peu de l'avenir, n'avait guère d'ambition, ne prévoyait rien pour offrir du plaisir à son épouse. Il n'imaginait même pas la peine que son comportement volage et puéril causait à ma mère. Que de rêves gâchés, que d'énergie dépensée pour de simples futilités. Ma mère savait lire et écrire le français. C'était une vraie Tunisoise, fière de son appartenance à la capitale. Elle avait les habitudes, la philosophie et la mentalité propres à Tunis. Elle avait sa fierté. Bien que vivant chez ses parents, elle souhaitait participer aux dépenses de la maison. Elle ne voulait pas que son couple vive sur le dos de la famille, même si ses parents n'avaient besoin de rien. Mon grand-père avait en effet un important patrimoine immobilier, dont il percevait des loyers tous les mois. Comme il n'aimait pas travailler, il ne travaillait pas. Mon père aussi gagnait largement. Il aurait pu offrir une vie aisée aux siens, mais ça ne lui venait pas à l'idée. Ne supportant pas cette situation, ma mère travaillait dans la broderie pour gagner sa vie. Cette occupation, bien qu'épuisante, lui procurait une certaine sérénité qui lui permettait d'endurer la terne réalité quotidienne. Mon père, comme je l'ai dit, était illettré. Il avait du mal à se débarrasser de ses origines rurales. Il n'avait pas appris à planifier sa vie. Cette notion même lui échappait. Il avait acquis de la capitale son côté agréable mais factice. Il vivait comme un pacha. Ce mariage était un non-sens, un fiasco, une erreur dont les conséquences demeurent encore incalculables. Que de malheur cette situation déclencha plus tard chez les membres de la famille. Quelquefois, heureusement, les souffrances aboutissent à une renaissance, et d'un mal naît parfois un bien. La tragédie, même tenace, finit forcément par céder devant l'entêtement de ceux que le courage n'abandonne pas. En tout cas, c'est mon vœu le plus cher. Je ne saurais en vouloir à mes grands-parents qui imposèrent cette union. Le poids de la tradition et des conventions les a égarés. Bien sûr, on a besoin de la tradition, mais il faut apprendre d'elle, et non s'en servir aveuglément. Ils n'ont pas su réinventer un mode de vie, reconstruire une culture avec les données de la modernité naissante. Qu'en pensait mon père? Que voulait-il? Réfléchissait-il à l'avenir et à sa vie de couple? Qu'a-t-il fait afin de changer les choses? Certes, son illettrisme devait constituer un handicap de taille. Il n'était pas le responsable, seulement un des rouages. Le plus dramatique, c'est qu'il ne s'en rendait même pas compte. Mesure-t-il seulement aujourd'hui combien il a manqué de discernement? Combien sa faiblesse de caractère a favorisé l'éclatement de notre famille? Si parfois, il y eut des moments de joie, ils étaient vécus dans la crainte du lendemain, dans la crainte d'une catastrophe ultime, d'une déchirure qui ne se refermerait plus. « Qu'as-tu à faire aujourd'hui » demandait ma mère. « Je ne sais pas, je vais sans doute rendre visite à ton père. »« Tu vas passer ta journée à fainéanter, c'est ça, pendant que je dois ranger la maison. Pauvre homme, comme je te plains. Tu crois que je ne tiens pas à toi ?» Elle ne répondait pas. Elle aurait voulu le faire pour montrer qu'elle acceptait finalement son sort, que la fatalité ne pouvait détruire sa fierté. Mais son esprit se noyait dans une confusion inextricable. Les mots s'étouffaient dans sa bouche. Avec le temps, la blessure allait-elle cicatriser? Impossible. Malgré les points de broderie qui s'alignaient indéfiniment, l'espoir d'un renouveau veillait. Quelque chose lui murmurait qu'un jour, tôt ou tard, elle retrouverait celui qu'elle avait aimé. Malgré son problème de couple, ma mère désirait des enfants plus que tout. Peut-être pour qu'ils la soutiennent dans sa souffrance, dans ce mariage qu'elle n'avait pas voulu. Peut-être pour les éduquer à être libres et à choisir leur propre destin, au contraire de ceux qu'elle avait vécus. Même si sa vie amoureuse à elle était ratée, ses enfants auraient la chance de réussir la leur. Oui, ce devait être ainsi que ma mère pensait. L'heureux événement tant attendu arriva début février 1955, soit 3 années environ après son mariage.
Elle accoucha d'une fille. Elle n'avait pas encore 17 ans. La naissance de ce premier enfant jeta ma mère dans une fatigue extrême. Elle ne retrouva sa vitalité qu'après plusieurs mois de convalescence. Ma grand-mère prit soin du nourrisson comme s'il s'agissait de la 8e merveille du monde. Cette naissance ravivait ses instincts maternels. Elle vivait une seconde jeunesse. Mon père ne partageait pas la joie familiale. Il se sentait outragé par la naissance d'une fille. Le mot peut paraître fort, mais, malgré le temps, les reproches ont du mal à s'aplanir. C'était son éducation paysanne influencée par l'islam orthodoxe qui parlait. Dans sa campagne natale, il avait été une sorte de seigneur car les membres de sa famille étaient de grands propriétaires à qui l'on devait respect et obéissance. De cette condition, il avait gardé les attitudes. Son propre relâchement n'affectait pas l'expression hautaine qu'il affichait et qui confinait parfois au mépris. Dans la tradition, la transmission du nom aux futures générations est essentielle. Il en voulait donc à ma mère de ne pas lui avoir offert le garçon escompté. Il se désintéressa complètement de sa famille. Il fuyait, courait vers les plaisirs chimériques des rues de Tunis, cherchait une improbable contrée de cocagne auprès de compagnons de jeu aux discussions futiles. Les disputes s'intensifièrent, mêlant le feu et la glace, la violence et la perfidie, la sauvagerie et l'hypocrisie. Ces disputes usèrent ma mère. Son regard trahissait une infinie désolation. Son corps avait fini par se transformer. Dans cette détresse, la beauté de Tunis, son passé illustre enchâssé dans les fables orientales, ses souks, la senteur enivrante des épices et du jasmin au printemps, venaient cajoler ma mère et adoucir ses tourments. Par-dessus tout, elle aimait cette profusion lumineuse. Ce soleil impassible qui ménage des ombres méditatives dans les ruelles de la Médina. Entre les murs des maisons, ombres mystiques et vertueuses dont on guette le mouvement infime, langoureusement reclus dans la fraîcheur des chambres à coucher. Grand-mère tâchait de la consoler. « Sois patiente, ma chérie. Ton époux est un grand anxieux. Il n'a pas connu ses parents. Cela a dû le marquer profondément. Bientôt, il sera un autre homme. Maman, je ne sais plus quoi faire. Courage, tout va s'arranger. » Regrettait-elle d'avoir forcé cette union? Jamais je ne le saurais. La pitié qu'elle éprouvait autrefois pour mon père l'avait aveuglée. À cause de cela, je ne peux pas lui en vouloir. Dégoûtée, ma mère se mit en tête de divorcer de son mari. Mais quand elle regardait sa fille offrir ses premiers sourires et découvrir les sensations de la vie, cette idée lui broyait le cœur. Par amour pour sa fille, elle y renonça. Alors, pour conserver sa liberté et prouver à sa famille qu'elle ne s'avouait pas vaincue, elle fit de ses talents de brodeuse et de couturière un vrai métier. C'est à ce moment-là qu'elle commença à vivre de son art et à étendre sa réputation à toute la Médina. Pourquoi continua-t-elle à enfanter alors que son couple allait au plus mal? Ce fut longtemps pour moi un mystère. Le désir de la procréation était-il si fort? Était-ce pour compenser la sécheresse de leur relation? Y avait-il chez elle une forme de masochisme? Était-ce une sorte de vengeance, du genre « tu as voulu te marier avec moi, alors maintenant assume ». Un jour elle me l'a expliqué. Elle cherchait à éloigner mon père. Elle n'avait jamais connu avec lui ni l'amour ni le plaisir. Chacun de nous était venu au monde suite à un viol qu'elle ne pouvait ni dire ni empêcher, puisque dans la tradition islamique, le mari a le droit de violer sa femme, et qu'elle n'a pas le droit de se soustraire à ses exigences. Mais à chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle était débarrassée de lui pour quelques mois. Voilà pourquoi elle n'avait pas arrêté d'enfanter. Début avril 1956, elle accoucha d'un deuxième enfant, encore une fille. Puis, fin décembre 1957, elle enfanta à nouveau d'une fille. Vint ensuite une quatrième fille en décembre de l'année suivante. Était-ce un acte ironique de sa part? La colère de mon père ressembla à un torrent qui eût débordé de son lit. Leurs disputes devinrent incessantes. Ils furent sur le point de divorcer à plusieurs reprises, mais ma grand-mère intervenait toujours au plus fort de la tempête pour les réconcilier. Le climat de tension extrême qui régnait chez mes parents empirait de jour en jour. Ce n'était plus tenable. Mes sœurs grandissaient, la vue de ces disputes risquait de les traumatiser à jamais. Il fallait entreprendre quelque chose de manière à provoquer chez mon père une prise de conscience. Une fois encore, ma mère prit les devants. Elle décida de déménager. C'était comme une sorte de coup de poker, un sauvetage de la dernière chance. Ils quittèrent la Médina pour emménager dans une maison qui appartenait à ma grand-mère, à la cité Zayatine, dans la banlieue proche de la capitale. Bien que ma mère entreprit ce déménagement en désespoir de cause et qu'elle doutât de la réussite de l'opération, le comportement de mon père, curieusement, commença peu à peu à se modifier.
à tel point qu'il parvint à trouver du travail stable. Il fut employé par le ministère de l'Équipement au département de la photographie. La stabilité de cet emploi lui fit envisager l'avenir avec plus de sérieux. Son salaire régulier lui permettait de subvenir aux besoins de la famille. En fait, ce fut là son premier vrai contact avec la réalité. Étrangement, le nouveau père coïncida avec la naissance d'un garçon en décembre 1961. Mon père était enfin assuré de la perpétuation de son nom. Un matin, il arriva tout joyeux en tirant une corde au bout de laquelle se débattait un mouton. Il allait sacrifier le mouton à l'honneur de la naissance de son fils, puis ce serait la fête de famille. La pratique annuelle du sacrifice du mouton lors de l'Aïd el-Kébir, censé perpétuer la tradition d'Abraham, n'est autre qu'un acte de bravoure afin de démontrer la virilité du père de famille et sa disposition permanente à passer à l'acte en cas de nécessité. Dans la plupart des civilisations, le sacrifice de l'animal est pratiqué par un boucher, mais chez les musulmans, chaque père de famille doit acquérir cette qualité en devenant boucher, ne serait-ce qu'une fois par an pour démontrer sa soumission au message divin. La naissance d'un garçon dans les pays musulmans n'a rien à voir avec celle d'une fille. Cette discrimination commencée dès la naissance continue dans l'éducation. Dans la tradition islamique, le garçon est éduqué différemment d'une fille. Ma mère ne croyait pas à ces codes archaïques. Elle souffrait de cette tradition. Pour elle, il n'y avait aucune différence entre une fille et un garçon. Avec l'arrivée de ce premier fils, cependant, les disputes entre mes parents s'espacèrent. D'autre part, l'indépendance de la Tunisie était devenue réalité après le traité conduit par Mendès France en juillet 1954. Bourguiba était désormais le maître du pays. Il ordonna la nationalisation des terres agricoles pour les distribuer aux Tunisiens, notamment aux résistants qui furent les premiers à en bénéficier. Mon père devenait-il enfin un homme responsable? Il estima qu'il fallait dorénavant installer sa famille dans ses propres murs, et il demanda à ma mère d'intervenir auprès de ma grand-mère afin qu'elle vende la maison de la Goulette, le lieu privilégié de nos vacances d'été. Si elle consentait à leur donner l'argent de la vente, il pourrait ainsi acheter un des terrains attribués à bas prix par son ministère et y construire une belle et spacieuse maison. Ma grand-mère accepta, elle entama la procédure de mise en vente, et en attendant, la famille retourna vivre dans la Médina. Grâce à son travail au ministère de l'Équipement, mon père se vit attribuer un terrain situé à l'Ariana, dans la proche banlieue de Tunis. Ensuite, il obtint un crédit du ministère du Logement. Ma mère s'occupait de l'essentiel dans le ménage. Les enfants, l'entretien, les courses, les démarches administratives relatives au permis de construire de la future maison. Elle contribuait à la réalisation de ce projet financièrement, et se rendait même fréquemment à l'Ariana, afin de préparer le chantier avec les entreprises. Cependant, quand elle accoucha d'une 5e fille, mon père commença à paniquer. Lui qui était jusqu'alors l'insouciance même, il se sentait écrasé sous les responsabilités qu'il avait fini par assumer. Comme il voyait sa liberté rétrécir de jour en jour, il se mit à culpabiliser ma mère en l'attaquant sur ses points sensibles, notamment lui reprochant ses nombreuses grossesses. Il ne voulait plus d'enfants. Pour lui, la coupe était pleine. Il fit pression sur ma mère afin qu'elle utilise la pilule comme le préconisait alors le gouvernement de Bourguiba. Ma mère refusa cet acte qui lui semblait contre nature. J'arrivai au monde en 1966. Elle accoucha d'un 3e garçon en 1969 et encore d'un 4e en 1973. L'islam et l'arabisation. En autorisant l'utilisation des moyens de contraception et l'avortement et en encourageant l'éducation et l'information dans les écoles et les médias pour limiter les naissances en Tunisie, Bourguiba allait contre les principes de l'islam orthodoxe, conçu pour arabiser les peuples, surtout l'Afrique du Nord et le nord du Moyen-Orient, selon un précepte linguistico-religieux spécieux. La langue arabe, qui est celle du prophète, du Coran et de l'islam, serait aussi la langue sacrée d'Allah, du paradis et de ses anges, à l'origine de toutes les langues du monde en tant que langue d'Adam et Ève. Ce serait donc la langue destinée à conquérir le monde. L'islam arabe est apparu dans la péninsule arabique, une région aride où les guerres tribales faisaient rage, sans parler des maladies et du faible taux d'espérance de vie. À cette époque, la force d'une société dépendait du nombre de ses individus. L'islam orthodoxe constituait une réponse performante pour la conjoncture de l'époque et de la région où il est apparu. Plusieurs hadiths encouragent l'enfantement. Ainsi ce hadith de Mohammed. Mariez-vous, croissez et multipliez-vous, car je serai fier de vous auprès des nations le jour de la résurrection. Ce précepte est ancré dans l'inconscient de tout musulman orthodoxe, même s'il ne le connaît pas à la lettre. Engendrer de nombreux enfants,
est encore aujourd'hui l'un des moyens de l'islam orthodoxe pour se propager. Par exemple en Europe, où multiplier le nombre des musulmans doit lui permettre de devenir majoritaire avec le temps. Pendant l'invasion et la colonisation forcée qui ont duré plus de 1000 ans, l'islam a détruit de multiples cultures, peuples et croyances, et cette colonisation au nom d'Allah dure jusqu'à aujourd'hui. L'arabisation et l'islamisme représentent une seule monnaie à double face. On ne peut les séparer, ils se rejoignent quoi qu'on fasse. L'islamisme a pénétré la société nord-africaine dans les années 70. Les conséquences de la politique d'arabisation et de déracinement sont visibles aujourd'hui. Les populations n'ayant plus d'autre identité que l'islam, le sacré se transforme en distinction identitaire et devient menaçant. L'arabisation générale qui accompagne le développement de l'islam radical et de tout ce qu'il contient de terrorisme physique et intellectuel révèle le véritable objectif de tout cela: l'assujettissement des peuples par le monde arabe. Cette mascarade doit être dénoncée et jugulée. Il faut laisser aux peuples un libre accès à leur histoire, à leur langue d'origine, à leurs us et coutumes pour qu'ils réendossent leur identité, cessent de vivre cette déchirure et retrouvent confiance en eux-mêmes pour participer à l'évolution de l'humanité. Le temps de la léthargie. Je suis né le 4 août 1966, un jour où régnait sur Tunis une chaleur féroce, comme un présage mitigé d'espoir et de crainte. J'imagine que, ce jour-là comme les autres, la clameur des souks, des échoppes d'épices et des jeux d'enfants s'éleva vers le soir dans les ruelles de la Médina, pour se dissiper lentement. J'imagine que la nuit nappa peu à peu les mosquées et les maisons blanchies à la chaux, tandis que tout là-haut, un océan d'étoiles cristallines inondait le ciel. J'étais un enfant mutique et calme. On me raconta plus tard que, dès mon jeune âge, on me trouvait la nuit blottie dans la cour de la maison, à regarder pendant des heures les étoiles, comme le nomade étanche sa soif à la fontaine de l'oasis. À 2 ans, malgré toute l'attention que me portaient ma mère et mes sœurs, je ne répondais toujours pas à l'appel de mon nom. Je ne m'exprimais pas au moyen de mots, et l'on craignait que je ne prenne un grave retard de langage. D'après ce qu'avait dit le médecin de famille à ma mère, je souffrais d'une forme d'autisme. Omisora pratiqua sur moi ses remèdes ancestraux. Tous les vendredis, lors de la prière, elle me faisait tourner 7 fois une clé dans la bouche. Mieux, le jour de l'Aïd el-Kébir, elle récupérait chez les voisins les langues des moutons sacrifiés. Elle les faisait sécher, assembler en un collier, et en cuisinait régulièrement un plat que je devais manger. Un jour, elle dit à ma mère: « Va chercher un oiseau et enfourne sa tête dans la bouche de ton enfant. Quand l'oiseau aura gazouillé, la langue de ton fils sera déliée. » Ma mère exécuta cette curieuse médecine dans l'espoir que je puisse parler. À 3 ans, je commençais à prononcer mes premiers mots. Ma mère exulta, même si ce que je disais était un assemblage d'unités phonétiques, revenant à intervalles réguliers et progressant selon une logique que personne autour de moi ne comprenait. Cette année-là, alors que je jouais avec ma tortue dans la cour de la maison, je profitais du fait que la porte était restée ouverte pour sortir en suivant la tortue. Quand on constata mon absence, il était déjà trop tard. Aucun de nos voisins ne m'avait aperçu. La panique s'empara de la maisonnée. Ma mère poussait des cris et mes sœurs tournaient en tous sens, incapables de prendre une décision. La confusion régna quelques minutes, chacun se bousculant pour donner son avis. Il fallait garder son sang-froid et s'organiser au plus vite. Finalement, ils se sont partagés en plusieurs groupes pour partir à ma recherche. Une de mes sœurs arriva au bout du quartier de la Médina, près de la route principale où la circulation était intense. Soudain, elle m'aperçut à une 15aine de mètres, marchant sur le trottoir. « Karim » hurla-t-elle, « viens ici, malheur !» Le ton affolé de ces mots me fit paniquer. D'un bond, je me jetai sur la route, et je fus percuté par une voiture devant ma sœur figée, les jambes comme enfoncées dans le sol. Je saignais énormément, mais j'étais vivant. Dans ce genre de situation, il est recommandé de ne pas tenter de bouger le corps de la personne accidentée et d'attendre les secours. Le conducteur prit un risque énorme en m'installant dans sa voiture pour me conduire à l'hôpital Charles-Nicolle, dans le quartier de Bab Sadoun. À l'hôpital, le médecin fut rassurant. J'avais eu une chance inouïe. Les radios de la tête ne montraient aucune lésion. J'étais un miraculé. Après plusieurs jours en observation, je fus ramené à la maison. Dès lors, ma mère et toute ma famille firent doublement attention à moi. Cependant, le choc subi lors de cet accident prolongea probablement le blocage mental dont je souffrais. Quand j'atteignis l'âge de 4 ans, je ne prononçais toujours pas de mots cohérents. Le médecin de famille conseilla à ma mère de m'inscrire dans une école de sourds-muets, mais elle s'y refusa.
Appuyée par une amie qui travaillait dans l'enseignement, elle parvint à me placer dans une école primaire avant l'âge légal. L'institutrice se prit d'affection pour moi et m'aida avec toute la force de son cœur, mais je progressais peu. À l'issue de ma première année scolaire, le directeur de l'école accepta de reconduire mon inscription, mais il l'accommoda d'une réserve. Si je ne progressais pas, il se verrait dans l'obligation de me transférer dans un établissement spécialisé pour enfants sourds et muets. Grâce au soutien de mon institutrice, je m'améliorais nettement, et je fus accepté en 2e année primaire. Certes, je commençais à prononcer des mots et à construire des phrases, mais seuls mes proches pouvaient me comprendre. Je me tenais loin de mes camarades, et nul ne cherchait à communiquer avec moi. Le monde dans lequel je vivais n'avait pas de porte extérieure. Je ne me rappelle absolument rien. Je ne me souviens pas de ma première année d'école, ni de ce qu'il s'est passé, et comment j'ai pu passer dans la classe supérieure. Tout cela me fut raconté plus tard par ma mère et mes sœurs. Le chantier de la maison à l'Ariana se poursuivait, non sans péripéties et retards. Le terrain se révéla fort humide, ce qui posait un certain nombre de problèmes pour l'équilibre des fondations. Mon père traînait pour faire avancer les travaux. Je ne sais si c'était par fainéantise ou parce qu'il s'en fichait. Si son comportement s'était quelque peu amélioré, il y avait toujours chez lui un fond d'égoïsme doublé de peur devant les réalités à affronter. En fait, je crois qu'il se fichait de tout, qu'il n'a jamais pu comprendre le sens de la vie et qu'il a constamment refusé de réfléchir à ses actes par crainte d'être obligé de reconnaître ses manques. Bien sûr, cela ne faisait que raviver les disputes entre mes parents. Ma mère aspirait à finir les travaux le plus rapidement possible afin de gagner son indépendance et de pouvoir élever en toute quiétude ses enfants, ce qui était sa seule raison de vivre. La découverte de la conscience. Étant donné que l'être humain peut percevoir le tangible comme une fiction et prendre l'imaginaire pour la vérité, il est déchiré entre le réel et l'irréel. C'est ainsi que mon enfance commença le jour où, à 7 ans, je devins conscient de mon existence. Je me rappelle bien ce moment. Je me trouvais dans une chambre vide et obscure dans la maison de la Médina, chez ma grand-mère. Je sentais mes mains et mes pieds fourmiller comme si je les découvrais pour la première fois. Dans cette confusion entre le réel et l'irréel, j'entendais une voix sans rien comprendre, jusqu'au moment où j'ai pris conscience, je ne sais comment ni pourquoi, que c'était la voix de ma mère et qu'elle m'appelait. Dans un mouvement de panique, je me mis à gesticuler tel un oiseau qui se débat pour sortir de sa cage, me cognant contre les murs. Je mis un long moment avant de repérer la porte. Je courus jusque dans la cour et restai en arrêt devant un amas de paquets et de caisses. Tout autour, les membres de la famille s'agitaient avec un élan que je ne leur connaissais pas. Que se passait-il? « Où étais-tu » me dit ma mère. « Je t'ai cherché partout, je t'ai appelé 1000 fois, viens vite avec moi. » Ces mots résonnèrent au fond de moi, et la vue du sefsari est un voile traditionnel féminin de couleur blanche porté en Tunisie, qu'elle portait accéléra mon trouble. Tout se bousculait dans mon esprit, comme si le souvenir des séquences des mots et de la parole me revenait, et j'ai compris avec une rapidité incroyable tout ce que ma mère me disait, comme si c'était du déjà-vu. Je suis monté avec elle dans le camion, près du chauffeur qui transportait le reste des meubles pour notre déménagement dans la nouvelle maison de l'Ariana. Tout au long de la route, j'ai regardé dans le vide en me posant les questions existentielles consacrées. Qui étais-je? Que faisais-je là? Où allions-nous? Jusqu'au moment où nous sommes arrivés à la nouvelle maison. Ma mère m'a ouvert la porte du camion et m'a dit d'aller jouer dans le jardin jusqu'à ce qu'on m'appelle pour manger. Je suis sorti en courant, sans trop comprendre ce qu'il se passait autour de moi. Je me suis dirigé au fond du jardin, où j'ai trouvé un grand puits, sur le bord duquel je me suis assis. Je regardais le fond du puits qui reflétait le ciel bleu. Je levais la tête vers le ciel pour le contempler. Puis je baissais la tête pour discerner le fond du puits à travers l'eau transparente. Cette dualité entre le réel et le reflet me faisait me poser encore 1000 questions sur ce monde étrange, et chaque question me conduisait à m'en poser 1000 autres. Je suis resté plus d'1 heure dans cet état, jusqu'à ce que je sente une main me secouer et une voix m'apostropher d'un ton mauvais. « Qu'est-ce que tu fais là? Va rejoindre tes frères pour manger. » Ainsi a commencé ma vie consciente. C'est comme si je n'avais jamais existé auparavant. Je n'ai connaissance de ce que j'ai vécu avant mes 7 ans, que d'après ce que m'ont raconté les membres de ma famille, en particulier ma mère. Ce fut une joie sans limite d'explorer ma toute nouvelle conscience d'exister. Sentir et apercevoir tout autour de moi pour la première fois de ma vie. Tout était découverte, exploration, compréhension. Pour la première fois, je prenais conscience de mes 5 sens,
Je m'intéressais à tout. Je cherchais à discerner, à toucher tout, ce qui m'entourait, tout en restant un enfant calme et sans rien montrer en apparence. Cette sensation vertigineuse d'exister, de respirer, cette liberté d'esprit enivrante, je ne n'ai pu la ressentir que 2 autres fois après cet événement. Le 8 décembre 1998, après la mort de ma mère. Le jour où j'ai décidé de quitter l'islam orthodoxe et déclarer haut et fort mon athéisme à ma famille et à mes amis, et le 14 janvier 2011, ce fameux jour où Ben Ali a quitté la Tunisie, abandonnant le pays à son sort, et où je me suis enfin senti libre dans mon pays. Parmi les gens qui m'entouraient, personne ne s'est douté que je ne me souvenais de rien avant l'âge de 7 ans. Personne dans ma famille ne remarqua le changement, sauf ma mère, qui n'arrêtait pas de me dire « Karim, à quoi penses-tu en ce moment ?» Ma réponse était toujours un silence total. Ce n'est qu'à l'âge de 21 ans, après ma sortie de la prison en décembre 1987, que je pus confesser à mes proches cette expérience bouleversante. Voici le texte de cette confession que je leur lus à voix haute. Je suis vraiment heureux d'avoir enfin le courage de raconter cette période douloureuse de mon enfance. C'est un poids considérable d'être privé de mémoire pendant les années les plus formatrices de ma vie. Une chose atroce. Personne ne peut imaginer les souffrances que j'ai endurées avant de devenir ce garçon capable de s'exprimer dans la langue des hommes. Le pire, c'était le sentiment que la rive sur laquelle se trouvaient ceux qui m'entouraient se trouvait à des années-lumière de moi. Lorsque j'ai retrouvé la mémoire à 7 ans, on m'a emmené dans une maison. Qui étaient ces personnes qui riaient, jouaient et qu'on appelait les enfants? Pourquoi les personnes plus grandes me portaient-ils dans leurs bras? Pourquoi les traits de leur visage s'assombrissaient-ils quand je restais muet devant leurs appels? Le monde que je découvrais n'était pas le mien. En même temps, c'était comme si je le connaissais depuis longtemps. Ma famille m'acceptait tel que j'étais. Ils étaient comme des compagnons venus de nulle part. Je reconnaissais leur visage, je saisissais leur comportement, leurs gestes. Mais je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi nous vivions ensemble. Je n'arrivais pas à distinguer d'où me venaient les idées qui se bousculaient dans mon esprit. J'avais déjà vécu cela, mais où et quand? Je faisais des efforts surhumains. Je me hissais sans cesse hors de la nuit, pour accéder à une pénombre moins épaisse, mais parfois plus aigre. Le matin, on me déposait à l'école. Les autres enfants me dévisageaient, se détournaient de moi, parlaient à voix basse dès que je m'approchais d'eux. Mon ventre se nouait. Comment allais-je pouvoir retenir les leçons de l'instituteur? Je tâchais de saisir le lien entre ces questions et les réponses des élèves. Petit à petit, je percevais la signification de certains mots, de certaines idées, même si le reste me demeurait impénétrable. Je m'imprégnais de chiffres et de lettres sans être sûr de rien, faisant la plupart du temps des contresens. Le lendemain, j'avais presque tout oublié. Peu à peu, les pans éparpillés de ma vie passée se sont mis en place. Je me suis mis à décrypter et à retenir sans trop d'effort ce que l'on disait devant moi. Quel bonheur! Vous ne pouvez pas imaginer quelle jouissance extrême je ressentais à ces instants-là. Pourtant, je n'ai pas éprouvé le désir de crier ma joie à voix haute et forte. Je crois que je préférais au contraire taire à jamais l'enfer dont je venais de sortir. C'est ainsi que je suis né à la conscience à l'âge de 7 ans. Je ne sais pas exactement ce qui a déclenché en moi ce retour soudain du souvenir et de la mémoire immédiate. Était-ce le déménagement? Le sentiment de vide que j'ai ressenti dans la chambre? Une alliance des deux? Pour moi, le mystère reste entier. Après cette confession, je me sentis soulagé et libéré d'un secret gardé pendant tout ce temps au fond de moi. Depuis, je n'ai plus jamais eu de comportement dissimulé. Je commençais une période de ma vie dans laquelle je pouvais partager autour de moi ce que je pensais et ressentais. Exprimer mon point de vue à haute voix sans avoir peur des autres. J'avais finalement compris que le partage est un comportement humain naturel et que la vie sociale est la base d'une vie équilibrée pour l'individu. Ces grandes sensations que j'ai ressenties pour la première fois, la conscience, la réflexion, l'agressivité, m'interrogent encore après toutes ces années. Est-ce que ce ne sont pas les éléments premiers qui séparent l'être humain du monde animal? Je ne sais pas si avant cela j'étais conscient de mon existence ou pas. Est-ce que je réfléchissais, me posais des questions? Est-ce que je faisais la différence entre un geste agressif et un autre, affectueux? Ce dont je suis sûr, c'est que, suite à cette prise de conscience soudaine, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même et sur tout ce qui était autour de moi. J'ai cherché à comprendre et à comparer les choses pour les classer par couple d'opposés. Moi et les autres, le haut et le bas, etc. J'ai pu comprendre la différence entre l'énervement tendre et aimante de ma mère de ma disparition avant le déménagement
et la frustration et l'énervement blessant de mon père lorsqu'il me bouscula pour m'envoyer rejoindre mes frères. La découverte de l'espace. Au début, l'Ariana ressemblait à la campagne. C'était la découverte d'un lieu nouveau, vaste et vide, dans un endroit peu habité, avec des champs d'oliviers tout autour, quelques maisons en construction ici et là, certaines habitées, d'autres non. La mer n'était pas loin, on pouvait sentir son odeur et sa fraîcheur dans l'air, au point qu'un proverbe tunisien dit que, si la mer était à l'Ariana, personne n'irait au tombeau. Non loin, face à notre maison, se dressait une colline avec à son sommet 2 grands réservoirs d'eau qui alimentèrent la ville, et derrière s'étendait un vaste fort. L'Ariana est surnommée la ville des roses, à cause des jardins qu'elle contenait à l'époque des Hasfides. Dans la ville ancienne se trouve encore le mausolée Sidi Amar. Elle est jouxtée au sud par Tunis, et au nord les terres agricoles s'étendaient encore jusqu'à Carthage. L'État commençait à lotir ces dernières pour en faire des quartiers d'habitation. La maison de mes parents se situait dans la cité An-Nouza, tout près de la ville ancienne. La maison de l'Ariana comptait de nombreuses pièces, dont 3 chambres. Une pour mes parents, une pour les garçons et une autre pour les filles, où il était interdit aux garçons d'entrer, sauf à moi. Tous les endroits de la maison m'étaient permis. Il y avait aussi la cuisine, une salle à manger, un grand salon et une salle de bain, mais tout cela n'était pas encore achevé. Il manquait la peinture et certaines portes et fenêtres. À l'extérieur, une véranda semi-ovale occupait la façade, et sur l'arrière, une autre véranda était prolongée par un vaste jardin. Sa végétation dense avivait mon appétit de découvrir quelques niches ravissantes, comme seule la nature sait en réserver aux enfants rêveurs. Pendant la journée, je rôdais autour de la maison pour découvrir les environs. Tous les jours, je m'aventurais un peu plus loin. Mais la nuit était mon paradis. Je contemplais longuement le ciel de la fenêtre de la chambre des garçons. Je me noyais du regard dans l'obscurité du ciel et de ses étoiles. Après le déménagement, nos premiers dîners se firent à la lumière des lampes à pétrole. Ma mère bloquait l'entrée à l'aide de grands tonneaux et bouchait les fenêtres avec des planches de bois. Le soir, l'excitation nous gagnait, car tout cela était nouveau pour nous. Nos chahuts ne furent jamais aussi furieux et amusants. Mais les disputes entre mes parents étaient aussi d'une violence rare. Mon père s'était opposé à ce départ. Il avait peur de perdre ses vieilles habitudes, ses amis de l'ancienne Médina, et surtout d'affronter la responsabilité de cette nouvelle habitation indépendante et pas encore achevée. Mais le dernier mot revenait toujours à ma mère, et il ne restait à mon père que la possibilité de sortir pour revenir très tard la nuit, un peu plus serein après quelques verres de vin avec des amis dans un bar de Tunis. Ma mère a toujours veillé à notre bien-être. Nous étions habillés avec goût, non pas dans le souci de paraître, mais pour nous apprendre à respecter notre corps et à cultiver le sens de la rigueur. À son idée, une tenue propre, simple, sans effet de style exagéré, allait de pair avec une bonne hygiène de l'esprit. Les valeurs morales qu'elle nous inculquait relevèrent du bon sens. Garder courage en toutes circonstances, même dans les pires moments, aimer et respecter son prochain. Mais elle attachait un soin particulier à notre scolarité. Pour elle, c'était primordial. Il ne pouvait pas y avoir de véritable richesse de l'esprit sans une solide formation intellectuelle. Surtout, elle voulait à tout prix nous éviter la triste vie dont elle continuait de souffrir. Au sujet de l'éducation, mes parents se rejoignaient pleinement. C'est d'ailleurs un des seuls points d'entente que j'ai remarqué entre eux. Bien que mon père péchât à de nombreux égards par son caractère fruste, il était d'accord avec ma mère pour que les filles soient sur un pied d'égalité avec les garçons, même si, au fond de lui, il gardait une préférence pour ses fils. Ses racines rurales ne cessèrent de le trahir, tout comme son illettrisme avait créé chez lui un complexe qu'il n'aurait pas supporté de voir chez ses enfants. « Seules vos études peuvent vous aider », nous répétait-il souvent. « Les premiers en classe obtiennent tout ce qu'ils veulent. » Notre déménagement avait eu lieu vers la fin des vacances d'hiver, au début de l'année 1973. Quelques jours passèrent, et ce fut la reprise de l'école. Mes grandes sœurs n'avaient pas changé de lycée. Elles étaient obligées de faire le trajet tous les jours à Tunis. À midi, elles déjeunaient dans l'ancienne maison de la Médina qui était proche, et elles revenaient le soir fatiguées pour réviser leurs cours. Quant à ma plus jeune sœur et moi, ma mère nous avait inscrits dans une école primaire moins loin de chez nous. J'étais dans la classe de 3e année primaire. Bien que j'eusse retrouvé une grande partie de mes moyens intellectuels avant la reprise de l'école, je demeurais peu loquace. Mon visage et mes manières se trouvaient encore prisonniers de mon monde intérieur. Ce qui m'effrayait le plus, c'était le nombre d'enfants de mon âge.
Pourquoi ma mère me mettait-elle dans cet endroit? J'étais pourtant très bien à la maison. L'amour que ma famille me portait était éminent. Je n'ai jamais bien su si c'était un amour naturel ou d'apitoiement, de compassion, parce que j'étais le plus fragile. Je passais la plus grande partie de la pause de midi en classe, loin de l'agitation des autres, après avoir grignoté seul dans un coin de la cour de l'école le sandwich que ma mère nous préparait quotidiennement. En classe, l'instituteur me traitait d'une façon un peu spéciale. J'étais toujours placé devant son bureau, sous ses yeux. Je compris par la suite que ma mère lui avait demandé de faire attention à moi parce que j'avais un comportement isolé, asocial, et que j'articulais mal. Les premiers jours d'école furent très difficiles, mais au fil des jours, je commençais à prendre de bonnes habitudes. Dès que je rentrais à la maison, je travaillais fort pour rattraper mon retard, effacer mes nombreuses lacunes et fixer ma concentration. J'avais bien remarqué que tout le monde s'occupait de moi, surtout ma deuxième sœur, Samira, qui me consacrait une grande attention et s'occupait de me faire réviser mes leçons avec patience et délicatesse, comme si elle était ma deuxième mère. À la différence de mes autres frères, je préférais toujours rester seul loin de tout le monde. Ma relation à l'environnement avait pris très tôt une grande importance pour moi. Dans la nouvelle maison de l'Ariana, je me cachais souvent dans la cave, restant parfois des heures sans rien faire, juste à réfléchir et à chercher à comprendre le monde qui m'entourait. J'ai toujours souhaité être autre chose qu'un être humain. Dans mon futur, je me voyais comme un oiseau nocturne qui se retire dans son trou pendant la journée. D'ailleurs, je demeurais le plus souvent en marge des individus, préférant me réfugier dans un monde propre à moi, auquel nul n'avait accès, et qui me façonna au fil des années. Les blessures font partie intégrante de la vie. Elles peuvent être infimes ou impressionnantes, mais elles nous grignotent en silence pour finir par se mélanger à notre chair et la pourrir peu à peu. Mes jeux préférés étaient avec les animaux. Je pratiquais des expériences avec application, comme l'eût fait un scientifique. Plus les jours passaient, plus mon sens de l'observation se développait. Je pouvais rester des heures à regarder la feuille d'un arbre ou une brindille sans dire un mot, ni exprimer une quelconque émotion. C'était comme si je vivais sur une planète conçue pour moi seul, où j'avais mon royaume, mes repères, et toute une colonie de personnages fantasmagoriques avec lesquels je conversais mentalement. Je continuais à ne fréquenter aucun garçon de mon âge. Pire, dès qu'un enfant s'approchait de moi, attiré par mes jeux étranges, je le chassais en affichant le faciès hostile d'une mangouste à moitié sauvage. Comme d'autres familles tunisiennes de la classe moyenne, la mienne était respectueuse des principes culturels, aimait son pays et tâchait de conserver sa dignité malgré les difficultés économiques. Faire vivre 9 enfants et s'occuper de leur éducation et de leurs besoins, ce n'était pas facile. Heureusement que Bourguiba avait rendu l'éducation gratuite. Je ne voyais presque jamais mon père, qui s'attardait au travail ou avec ses amis. C'est avec ma mère que je passais le plus clair de mon temps. Quand j'étais à la maison, je restais tout le temps collé à elle, à l'affût de ses moindres mots et gestes. L'éducation de ses 9 enfants ne paraissait lui causer aucune fatigue. Son ardeur à la tâche ne faiblissait que très rarement, ou alors pendant quelques secondes qu'elle tournait en dérision tout de suite après. Son opiniâtreté était démesurée, pratiquement psychotique. Que cherchait-elle dans cet acharnement qui confinait à l'obsession? Rester sans rien faire la fatiguait. Elle ne se reposait jamais, s'affairait sans cesse. En plus de toutes ses tâches ménagères à la maison, elle allait faire ses courses au marché de la vieille ville. Je l'accompagnais pour l'aider à porter les sacs, et en même temps découvrir un peu plus ce monde pour moi plein de surprises, dans lequel je me trouvais parachuté. Ma mère ne demandait pas à mes sœurs de l'aider dans les tâches ménagères. Quand l'une d'elles proposait son aide, elle lui disait « Va réviser tes cours, c'est mieux pour toi ». Elle faisait tout pour que ses filles mènent une vie moderne et autonome. Elle portait par habitude le sefsari traditionnel à l'extérieur bien que Bourguiba eût encouragé les femmes tunisiennes à l'enlever. Mais pour ses filles, il n'en était pas question. Elle leur achetait des jeans, des mini-jupes et des chemises à la mode. C'étaient des jeunes filles imprégnées de la modernité naissante, vouées à combattre les freins conservateurs de l'arrière-garde traditionnaliste qui limitent le rôle de la femme à celui de boniche. La découverte de l'au-delà. Les jours passaient vite entre l'école et la maison. Tous les jours, je découvrais une sensation ou un concept qui m'était jusque-là étranger. Ma grand-mère maternelle vint nous rendre visite pour se rendre compte de la vie de sa fille dans sa nouvelle demeure. Un jour, en fin d'après-midi, alors que le doux parfum des pâtisseries qu'on venait de préparer s'échappait de la cuisine,
Je la trouvai en rentrant du jardin agenouillée pour la prière Salat el-Asr, la 3e prière de la journée pour les musulmans. Je m'approchai d'elle et l'interrogeai. « Que fais-tu » ? Je prie Rabbi pour qu'il m'accepte à ses côtés et qu'il soulage mes souffrances, car je dois bientôt partir. « Dieu répond-il à toutes tes demandes » continuai-je. « Bien sûr, il nous donne tout ce qu'on lui demande. » À ces paroles, je m'installai sur le tapis de prière, imitant ses gestes, et je m'écriai avec ferveur. « Mon Dieu, fais que je devienne un singe. » Omizora crut que je demandais du yaourt, yaourt et singe ayant dans notre dialectal une sonorité presque identique pour un enfant qui articule mal et une grand-mère qui n'entend pas beaucoup mieux. Elle exauça donc ma prière en me donnant quelques pièces. « Va acheter ton yaourt, mon enfant. » Je fis ce qu'elle m'ordonnait de peur de la froisser. Mais quand je revins à la maison, j'interrogeai ma mère. « Dieu accède-t-il à toutes nos demandes ? Sans aucun doute. Pourquoi ne m'a-t-il pas transformé en singe comme je le lui ai demandé dans ma prière ? Tu as oublié l'essentiel. Après la prière, il faut se laver avec du lait puis se coucher nu. À ton réveil, tu seras transformé en singe. Je me dis que cette opération était bien trop difficile à réaliser. Je l'accomplirai quand je serai grand. Je deviendrai un singe et j'aurai la possibilité de grimper partout. Le lendemain, ma grand-mère se sentait extrêmement abattue. Elle décida de rentrer à Tunis. Avant de partir, elle se tourna une dernière fois pour regarder notre maison. La tristesse emplissait ses yeux. Elle prononça quelques mots incompréhensibles puis nous embrassa. Quelques jours plus tard, elle s'alita. Son état empirait de jour en jour, au point qu'elle perdit la parole. Ma mère dut alors se rendre à son chevet. « Écoute-moi, Karim, me dit-elle. Je dois partir à Tunis. Ta grand-mère est très malade. Je te fais confiance pour garder la maison. Reste tranquille et ne sors pas d'ici. Quand ton père sera rentré, dis-lui de me rejoindre. » Je me retrouvai donc subitement seul. Toute cette agitation m'avait troublé. Profitant de ma solitude, je me mis à errer dans le jardin au gré de mon instinct, sans me soucier du temps qui fuyait. Je marchais de long en large, traversai plusieurs fois le jardin, revins sur la véranda, retournai encore près des arbres. Je revoyais le visage de ma grand-mère entre les branches. Je me souvenais de ma dernière conversation avec elle sur le tapis de prière. Maintenant, j'associais son image à celle de Dieu, et je ne m'étais jamais senti aussi près d'elle. J'avais peur de l'immensité de cette nouvelle dimension qui s'ouvrait à ma conscience, mais en même temps cela activait en moi un sentiment de bien-être. Lorsque la lumière fléchit, je m'assis sur les marches devant la maison, et contemplais le coucher du soleil derrière la montagne et la progression du crépuscule jusqu'à l'arrivée de mon père. Je lui transmis le message de ma mère. Il attendit qu'une de mes sœurs arrive, lui dit de s'occuper de moi et partit en courant. Le lendemain, un masque de tristesse figeait tous les visages. Omizora était décédée. C'était le 20 février 1973. Tout le monde partit assister à ses funérailles sauf moi. D'après ce que j'ai compris, grand-mère avait dit à ma mère de ne pas m'amener. Elle ne voulait pas que je la voie ni avant ni après sa mort, me trouvant trop fragile pour cela et craignant que je ne sois choqué. Je n'arrivais pas à comprendre ce que signifiait la mort. Je questionnais plusieurs fois ma mère. Tout ce qu'elle sut me dire, c'était qu'Omizora était partie au ciel, là-haut près de Dieu. Qu'est-ce Dieu? Pourquoi au ciel? Que faisait-elle près de Dieu? Comment était-elle montée près de lui? Les questions tournèrent dans ma tête sans que j'aie le courage de les poser. Tout. Ce que je comprenais, c'est que je ne la reverrais plus jamais, ou seulement après ma propre mort. Mais je me reposais encore et encore la question, c'est quoi la mort? Les questions que je me posais, je les gardais pour moi la plupart du temps, de peur de mal m'exprimer. Certes, elles étaient claires dans mon esprit, mais pour les transformer en mots et en phrases, c'était difficile. Je ne posais que les questions que j'arrivais à bien prononcer. Parfois, je m'isolais et me posais la question à haute voix à moi-même avant de la poser à ma mère ou à quelqu'un d'autre, pour être sûr d'y arriver. Je finis par me ranger à l'opinion de ma mère que la mort est un voyage sans retour vers le ciel. La découverte de la mort et de Dieu me fit réfléchir sur la relation entre ces deux mots. En associant ma grand-mère à la mort, elle était partie près de Dieu, ce Dieu qui réalise tous nos souhaits. Je souhaitais mourir pour aller moi aussi près de Dieu, rejoindre Omizora que j'aimais tant. Avec du recul, je m'aperçois que j'ai aimé Dieu à travers l'image d'elle que j'avais à l'esprit, sa délicatesse et son amour envers moi. Quelques mois après, ma mère mit au monde mon tout petit frère. Je n'ai rien compris. Ma mère était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Elle avait mal au ventre. Elle est sortie en courant et est revenue quelques heures après, portant dans ses bras un petit bébé enrobé dans une couverture blanche qu'elle a déposé sur la banquette du salon.
Elle l'a entouré de coussins et m'a dit de faire bien attention à ne pas faire du mal à mon petit frère pendant qu'elle préparait le dîner. Je restais près de lui à le dévisager, éberlué. D'après ce que je me rappelle, ce fut une surprise pour tout le monde, ce 28 mai 1973. Toute la famille fut contente de ce nouveau-né imprévu. Personne ne s'attendait à sa venue. L'arrivée de mon tout petit frère fut la dernière dans la famille. Ma mère n'eut plus d'enfants après lui. Déjà, elle ne s'attendait pas à tomber enceinte car, lorsqu'elle s'apprêtait à mettre son avant-dernier enfant au monde, mon père avait demandé au médecin de service à l'hôpital de pratiquer sur elle à son insu une ligature des trompes, ce que le médecin avait accepté, franchissant les limites de l'acceptable. À l'issue de l'accouchement, il avait donc opéré ma mère. Mais par un miracle que je ne saurais expliquer, l'opération avait été un échec, et mon dernier frère était venu au monde. Évidemment, je posais à ma mère les questions habituelles de tout enfant de mon âge. D'où venait ce petit frère? Et comment était-il venu? Ma mère nous avait habitués à toujours donner des réponses à nos questions, à chacun selon son âge et son niveau de compréhension et de pensée. Je remarquais que quand une de mes sœurs lui posait une question, elle répondait parfois « Je ne sais pas », et parfois donnait la réponse. Et quand on lui demandait son avis, elle le donnait toujours en ajoutant « À toi de voir ». Mais quand il s'agissait de moi, elle me donnait toujours une réponse. Pour cela, je trouvais presque toujours le courage de lui poser des questions. Mais cette fois, sa réponse ne fut pas convaincante. « Ton frère était dans mon ventre, me dit-elle. Il dormait. Quand il s'est réveillé, il est sorti pour nous rejoindre. Je l'ai comprise avec la logique d'un petit enfant. Si on va vers Dieu quand on meurt, logiquement, on vient de chez lui quand on est. Mon petit frère était donc venu de Dieu dans le ventre de ma mère. » La découverte de la vie. À la fin de l'année scolaire, je parvins à obtenir la moyenne et je fus admis en classe de 4e année primaire. L'été arriva et les vacances aussi. Fini, la corvée de l'école. C'était la fête à la maison et tout le monde était joyeux. Je me rappelle bien cet été de 1973 où je pus m'amuser pleinement. Baignade, jeux, promenade le soir sur les plages de la Goulette, Sidi Bou Saïd, Carthage ou Hammam Lif, rêverie à 1000 horizons. Souvent, le matin, un ami de mon père passait en voiture avec sa fille qui avait le même âge que mes sœurs pour nous prendre et nous emmener à la mer. La baignade était un régal. Nous aimions les vagues, le vent et le sel. Nous aimions sentir le soleil pénétrer nos corps, nous rouler dans le sable, rire de tout. Rien n'avait d'importance, sinon de goûter simplement aux joies de l'été. C'était le temps de l'insouciance. Le lendemain n'existait pas. Les jours que j'aimais le plus, c'était quand on partait avec ma mère. La veille, elle préparait tout ce qu'il fallait pour une longue journée à la plage. On partait tôt le matin pour trouver un bon endroit sur le sable, et on y plantait un grand parasol, point de repère sous lequel ma mère s'installait avec mon petit frère dans les bras ou à côté d'elle. Mes sœurs se mettaient en bikini et allaient se balader. Quant à moi, je restais à jouer dans le sable avec mes frères sous l'œil attentif de ma mère. Son regard discret dans ma direction me procurait une sécurité et une protection qui m'accompagnaient toujours. Je sentais malgré cela une liberté totale, sans limite, comme la mer qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Au retour, les soirées coulaient paisiblement dans un bain d'allégresse et d'affection partagée, comme dans n'importe quelle famille tunisienne ordinaire, un brin conservatrice. La rentrée des classes en septembre mit fin à nos jeux et à nos baignades régulières. Il fallait affronter de nouvelles réalités, parfaire notre formation intellectuelle. Pour ma sœur et moi, une école primaire vint ouvrir ses portes à 2 minutes de la maison, nous évitant un long trajet. L'école El Ferdaous. L'enseignement était partagé entre le français et l'arabe. J'avais une institutrice de français avec laquelle j'entretenais d'excellents rapports. Mon instituteur d'arabe, un grand moustachu, arrivait tous les matins à bicyclette, droit sur sa selle comme s'il montait un cheval lors d'un concours hippique, puis il enlevait méticuleusement les pinces de ses bas de pantalon, prenait sa sacoche et filait dans la salle des professeurs. Lui, il ne m'appréciait guère, me jugeant d'une nature fainéante et rêveuse. Loin de me complimenter quand il en aurait eu l'occasion, il me traitait toujours de sot. Si celui-là parvient à quoi que ce soit, je veux bien quitter l'enseignement. Il est vrai que pendant les cours d'arabe, je passais le plus clair de mon temps à regarder par la fenêtre. L'univers était si envoûtant. Contrairement à la classe de français qui donnait sur la cour, les fenêtres de la classe d'arabe donnaient sur un vaste champ d'oliviers, avec quelques chèvres et moutons que je suivais des yeux. Mon esprit résonnait avec sa logique propre, très éloignée des critères conventionnels.
Comment mon maître aurait-il pu déceler les visions dans lesquelles je continuais d'être plongé? Hormis les mathématiques où je me distinguais et l'autodictée et les récitations où j'étais le premier, l'arabe était ma bête noire. Mon maître convoqua plusieurs fois mes parents pour se plaindre et prendre avec eux des mesures sévères. Mais ce ne furent que des coups d'épée dans l'eau, car c'était ma mère qui s'occupait des convocations et tout ce qui concernait notre scolarité. Mon père ne venait jamais, il n'aurait même pas été au courant si elle ne lui avait pas parlé de mes problèmes. Et apparemment, il entendait à peine ce qu'elle lui disait. À la fin de l'année 1973, on s'apprêta à fêter le réveillon à la maison. Je ne me rappelais pas les réveillons des années précédentes, mais je compris que notre famille fêtait tous les ans le Nouvel An comme en Europe. Cette année-là allait être spéciale, car mon père avait décidé d'inviter ses amis à la maison au lieu de les rejoindre. Ma mère n'était pas contre, au contraire. Elle l'y avait encouragé pour qu'il soit au moins sous ses yeux. Il y avait dans la maison une ambiance de fête. Chacun avait sa tâche. Ma mère préparait le dîner et le gâteau, mes sœurs s'occupaient de la décoration de la maison avec des ballons et des motifs. Mon père partit acheter du vin. Quant à nous, les garçons, on aidait à mettre les tables et les chaises et à tout ranger. Nous étions la famille la plus ouverte du quartier. Mes sœurs avaient invité leurs amis, ma mère aussi, et bien sûr mon père. Tout le monde était dans la joie. Le meilleur ami de mon père avait offert un grand sapin de Noël. Nous l'avions posé dans le grand salon avec des lumières de toutes les couleurs. Une fois la nuit tombée, la musique résonna à fond, et la fête commença. À minuit, tout le monde s'embrassa et se souhaita réciproquement une bonne année 1974. La fête continua presque jusqu'à l'aube. J'assistais pour la première fois à un tel moment, et c'était pour moi comme si la vie avait toujours été une joie. Le lendemain, ma mère se réveilla tôt pour nettoyer la maison. Et lorsque nous nous levâmes vers midi, elle avait tout remis en place et préparé le petit déjeuner. Le sourire était sur tous les visages, et la nouvelle année s'annonçait pleine de bonheur et d'espoir. Après quelques jours de vacances, nous reprîmes chacun notre rythme scolaire habituel. L'année scolaire se passa normalement. Souvent, ma mère nous emmenait le dimanche pique-niquer dans le parc du Belvédère à Tunis où il y avait un zoo. On passait la journée en plein air, et c'était un grand jour où je pouvais courir sur le gazon, escalader les arbres, et surtout observer les animaux du zoo. On rentrait le soir fatigué. Chacun se préparait à affronter une nouvelle semaine. Pour moi, aller à l'école était une épreuve, mais je n'avais pas le choix. J'attendais avec impatience la fin des cours ou les petites vacances, mais mon grand but était la sortie des classes à l'approche de l'été. Le chantier de la maison continuait d'arrache-pied. Avant la fin de l'année scolaire, les travaux étaient presque finis, au moins à l'intérieur de la maison. Les portes étaient fixées, ainsi que les fenêtres. Tout le monde était content de ces avancements, et on se préparait pour l'été, les excursions à la plage et les virées nocturnes au bord de la côte. Bref, la vie paradisiaque des grandes vacances où tout le monde s'amuse et fait ce qu'il veut. Ma mère nous laissait une grande liberté. Elle préférait nous apprendre la responsabilité que de nous interdire quoi que ce soit. Elle disait toujours « Essaie tout seul pour te faire ton jugement ». Cet été-là, mon père commença à inviter ses amis à la maison le samedi pour boire du vin et jouer aux cartes. Ces jours-là, ma mère leur préparait le dîner et tout le nécessaire avant d'aller dormir, et mes frères et moi restions à jouer dehors jusqu'à ce que la fatigue nous abatte. Le meilleur ami de mon père était un homme généreux et bienveillant. Il ne nous laissait manquer de rien, nous offrait souvent des cadeaux. Tout ce dont nous avions envie, il nous l'achetait. Je me rappelle une phrase qu'il répétait souvent et que je n'ai comprise que 20 ans après. La vie est courte, il faut en profiter. Un jour, au retour de la plage, je remarquai une petite chèvre au milieu d'un troupeau. Je me pris d'affection pour cette adorable petite bête qui incarnait l'innocence même. L'ami de mon père, cédant à mon caprice, attrapa l'animal et l'acheta avant de le monter dans la voiture. J'adorais ma nouvelle amie. Je grimpais sur son dos, l'embrassais, lui racontais des histoires, et elle ne me quittait pas. Nous devîmes inséparables. Jusqu'au jour où mon père empoigna la chèvre et l'égorgea pour le repas du soir avec ses amis. Je hurlais, criais ma rage contre mon père, pleurais toute la journée. Ce jour-là, je compris ce que signifiait le mot haïr. Je perçus d'un coup tous les dangers et les pouvoirs de la haine, et combien elle peut soulever la chair. La rentrée des classes de septembre 1974 fut spéciale car ma sœur aînée passait son baccalauréat. Nous, les garçons, nous n'avions pas le droit de jouer à l'intérieur de la maison. Ma mère nous faisait sortir dans le jardin pour ne pas la déranger. Elle redoubla de travail pour que ma grande sœur s'occupe exclusivement de ses études.
Elle lui apportait le petit déjeuner au lit et lui préparait ses affaires. Celle-ci vivait comme une princesse, on lui passait toutes ses volontés. Cette année-là, elle correspondait avec une fille de son âge du nom de Wendy, qui habitait en Amérique. Elle attendait ses lettres avec impatience et me chargeait de regarder si le facteur était passé. Elle l'invita à passer quelques semaines chez nous pendant les vacances d'été. Ma mère n'était pas contre cette idée, et Wendy accepta. À l'approche des vacances, une tension anormale régnait à la maison. On attendait le résultat du bac pour ma grande sœur, et personne ne s'intéressait à moi, malgré les difficultés que j'avais surmontées en classe. Ma sœur aînée n'eut pas son bac. Ce fut un grand choc pour ma mère. Je vis son visage pâlir quand elle l'apprit, mais elle ne voulut pas montrer sa déception. « Ce n'est pas grave, dit-elle. Tu vas t'amuser cet été pour oublier le stress, et je veux que tu travailles bien dès la rentrée pour avoir ton diplôme l'année prochaine. Ta sœur le passera en même temps que toi, de sorte que ce sera une double joie. » Le jour de l'arrivée de la copine américaine, ma mère prépara son lit dans la chambre des filles, et mes deux sœurs aînées partirent la chercher à l'aéroport. Ce fut la joie quand elles revinrent avec elle. Elles passèrent toute la nuit à rigoler et à discuter dans leur chambre, et le lendemain elles partirent lui faire visiter Tunis. Elles parlaient entre elles en anglais, une langue que je ne comprenais bien sûr pas, mais je reconnaissais sur le visage épanoui de mes sœurs le plaisir évident de l'hospitalité tunisienne. On aurait cherché en vain entre elles et leur inviter une quelconque différence, que ce soit dans l'apparence, la tenue ou la mentalité. Toutes trois avaient été éduquées dans la même modernité. Wendy passa chez nous à peu près un mois, et je me souviens de l'atmosphère chagrine et des yeux humides de mes sœurs le jour de son départ. En plus des cadeaux qu'elle avait amenés, Wendy leur laissa en remerciement presque tous ses vêtements sexy. Après l'avoir raccompagnée à l'aéroport de Tunis-Carthage, elles rentrèrent abattues et se retirèrent sans bruit dans leur chambre. Cet été-là, les jours passèrent vite, et je ne voyais pas beaucoup mes grandes sœurs, qui étaient occupées avec leur invité, mais je sentais que quelque chose avait changé dans la famille. Il y avait désormais deux mondes, celui des grandes et celui des petits. C'était comme si elles n'étaient plus de notre monde. Elles avaient leurs occupations, sortèrent avec leurs amis et parfois les ramenaient à la maison, comme si leur monde était à part. Même pour les sorties à la plage, elles ne venaient plus avec nous. Du coup, j'avais plus de temps pour vaquer à mes propres rêves. Oui, cet été-là, chacun de nous commençait à grandir et à créer son propre monde. Mais ça ne dérangeait personne, au contraire. Nous restions soudés, et tout le monde était épanoui. En septembre 1975, je rentrais en classe de 5e année primaire. Cette année s'annonçait difficile pour moi, car ma deuxième sœur n'aurait plus le temps de s'occuper de moi, et donc de m'aider à rattraper mon retard. Je n'avais qu'à compter sur moi-même. Certes, ma mère s'occupait un peu de moi à la place de ma sœur, mais ce n'était pas pareil. Ma deuxième sœur me comprenait et avait la patience de m'expliquer tout avec calme et sagesse. Et parfois, elle jouait avec moi. Ma mère, c'était autre chose. Ses tâches ménagères ne lui laissaient pas beaucoup de temps. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était m'aider un peu le soir pour les cours de langue française. Quant à l'arabe, elle n'y connaissait rien puisqu'elle avait fait ses études chez les sœurs chrétiennes. En arabe, ma moyenne baissa très vite. Mon professeur me détesta encore plus, au point qu'il m'obligeait à m'asseoir au fond, ayant décrété qu'au fond de la classe, je pourrais en profiter pour dormir et me reposer. Au premier trimestre, j'eus moins que la moyenne. Mon père, furieux, me cria dessus en me traitant d'âne et se mit à me donner tous les soirs pour me punir un texte en français et un autre en arabe qu'il m'obligeait à recopier bêtement sans rien comprendre. Mon isolement face à cette situation tendue me poussa à me renfermer sur moi-même, et je commençais à ne plus aimer personne. J'avais créé mes propres personnages dans ma tête, mes propres amis parmi les animaux. Au retour de l'école, je jetais mon cartable, me réfugiais dans la cave avec le chien et les poules, et leur parlais. Puis, avant que mon père n'arrive, je montais en courant dans ma chambre ouvrir un livre et faisais semblant d'étudier. Il lui suffisait de me voir avec un livre ou un stylo à la main pour refermer la porte, croyant que j'étudiais. Je faisais semblant de recopier les textes qu'il me donnait, mais comme il ne savait pas lire, je lui montrais des textes que j'avais déjà recopiés auparavant, et il me laissait tranquille. Les vacances d'hiver se rapprochaient, et avec elles le réveillon de fin d'année que j'attendais avec impatience. Cette année-là, la fête fut encore plus magnifique que l'année précédente, car notre maison était complètement finie, y compris la clôture de la maison. Ainsi, 2 ans de bonheur venaient de passer. La plus grande joie de ma mère. La rentrée de janvier 1976 après les vacances d'hiver fut rude pour les 2 candidates au baccalauréat. Cette année, ma mère ne voulait pas d'échec.
Tout le monde devait leur procurer calme et sérénité pour qu'elles puissent bien réviser. Même mon père ne ramenait plus d'amis à la maison le samedi. Après le travail, il les rejoignait au bar à Tunis et rentrait tard dans la nuit. Quant à ma mère, elle se levait à 6 heures du matin pour leur porter le petit déjeuner au lit et restait éveillée avec elles le soir, jusqu'à ce qu'elles s'endorment presque sur leur cours. Et après avoir éteint la lumière chez les filles, elle faisait encore un tour chez les garçons, jeter un coup d'œil sur chacun de nous et nous couvrir. Pour moi, cette rentrée de janvier fut encore plus difficile. On ne s'occupait presque plus de moi. Je n'eus pas ma moyenne au 2e trimestre. Même mon père s'en moquait à présent. « Je ne vais plus me casser la tête avec lui », disait-il. « Qu'il étudie ou pas, il ne réussira pas cette année. » De plus en plus isolé à la maison et à l'école, je sombrais dans mes rêves. Les animaux domestiques étaient les seuls amis qui me restaient. Je passais la plupart du temps avec eux, même la nuit. J'attendais que tout le monde dorme pour sortir par la fenêtre. J'allais dormir dans la cave avec eux, et je me réveillais au lever du soleil pour rejoindre mon lit. À la fin de l'année scolaire 1976, la sentence tomba. Je devais redoubler ma classe de 5e année primaire. C'est à ce moment-là que je commençais à perdre pied. Les études ne me passionnaient plus. Autour de moi, la famille ne s'intéressait qu'aux résultats de mes 2 sœurs. Quand on sut que je redoublais, il n'y eut aucune réaction, comme si c'était normal et que tout le monde s'y attendait. Un peu d'attention m'aurait fait du bien, mais je me résignais. Tout le monde attendait la réussite des filles. Enfin, la nouvelle arriva. Mes 2 sœurs avaient eu leur diplôme, et la deuxième avec la mention « Très bien ». Dès que ma mère apprit la nouvelle, un grand you-you résonna dans la maison. On ne l'avait pas vue si joyeuse depuis la mort de sa propre mère. Les larmes aux yeux comme si c'était elle qui avait eu le diplôme. Après toutes ces années de fatigue, elle méritait bien cette joie. Tout le monde était content de cette réussite. Durant plusieurs jours, les visiteurs se succédèrent à la maison pour féliciter mes sœurs. Ma mère les recevait avec entrain, leur présentant des gâteaux tunisiens avec du thé vert ou rouge au pignon. Je dus plusieurs fois courir chez l'épicier du coin acheter ceux qu'il manquait. Une semaine bien chargée venait de passer. Mes grandes sœurs étaient de plus en plus distantes. Elles vivaient dans leur monde de grandes. Quant à nous, les plus jeunes, nous avions notre monde à nous. Ma mère ne changea pas ses habitudes. Elle nous emmenait à la plage comme tous les étés. Mon père avait repris l'habitude d'inviter des amis à la maison dans la soirée. La vie revenait à la normale après toute cette tension. Le mercredi 4 août 1976, j'atteignis mes 10 ans. Le jour de mon anniversaire tenait dans mon esprit une place importante depuis le début de ma nouvelle vie. Comme pour chacun de nos anniversaires, ma mère prépara un grand gâteau, et ce fut une journée spéciale pour moi. Je n'avais pas d'amis à inviter, mais j'étais très content de passer ce jour en famille, et tout le monde m'embrassa en me souhaitant longue vie, joyeux anniversaire et réussite pour l'année à venir. J'avais raté mon année scolaire, mais grâce à la réussite de mes 2 sœurs, tout le monde semblait l'avoir oublié. L'infiltration islamiste de la famille. Au bout des vacances d'été, je recommençais mon année de 5e année primaire avec les mêmes instituteurs. Les élèves avaient changé, sauf ceux qui redoublaient comme moi. Cette rentrée fut si difficile pour moi que je ne voulais plus aller à l'école, mais ma mère s'employa à me convaincre qu'elle s'occuperait plus de moi à présent et que, au bout du compte, j'arriverais moi aussi jusqu'au bac. Cela me rassura un peu, mais au fond de moi, je ne croyais plus à mes capacités pour réussir. Mes 2 grandes sœurs étaient inscrites à l'université. La première voulait devenir institutrice. Quant à la deuxième, elle entamait des études de mathématiques. Après quelques semaines, je remarquai qu'elle souriait de moins en moins et qu'elle commençait à changer de comportement. Je connaissais Samira depuis que j'avais ouvert les yeux sur ce monde, et c'était elle qui s'était le plus occupée de moi depuis ma naissance. Donc, s'il y avait une personne dans la fratrie qui m'était proche, c'était bien elle. Jusque-là, je la connaissais par cœur, je devinais tout ce qu'elle ressentait. Elle déployait une énergie considérable et toute naturelle pour égayer notre vie. Son dévouement avait contribué à mon bonheur et au maintien parmi nous d'un esprit d'ouverture. Elle trouvait toujours une nouvelle idée de jeu. Elle aimait s'habiller à la mode et mettre de l'ambiance à la maison. C'était une jeune fille imprégnée de modernité. Elle avait hérité de notre mère son caractère fort qui n'abandonne jamais quelles que soient les circonstances. Elle était connue pour son esprit libre et critique, son humour, sa chaleur humaine. Elle était toujours partante pour aller au-devant des choses. Mais depuis qu'elle avait rejoint l'université, elle semblait perdre cette gaieté qui faisait le charme de sa personnalité. Elle n'était plus la même, s'isolait de plus en plus, s'enfermait dans sa chambre en rentrant de l'université.
Un jour, j'entendis cette conversation étrange entre elle et ma mère. « Maman, est-ce que tu sais, nous sommes cernés par les forces du mal. Que veux-tu dire, mon enfant ?» Samira se mit à marcher de long en large dans la cuisine. Son excitation comportait une sorte de gêne qu'elle tentait en vain de dissimuler. « Il y a beaucoup de gens qui veulent nous détourner du chemin qui mène à Allah. Ça m'inquiète ce que tu dis. Quelqu'un cherche-t-il à te faire du mal ? Oh non, je me sens forte, maman. Allah est avec moi. Allah est si bon. Je ne me suis jamais senti aussi près de son cœur. » Sentant que sa fille n'était pas dans son état normal, ma mère abandonna les préparatifs du déjeuner et s'assit. « C'est bien la première fois que je t'entends parler d'Allah avec une telle passion. Je t'en félicite. Mais pourquoi as-tu les mains qui tremblent comme ça? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Est-ce que tu es souffrante? » Si je suis souffrante, pas le moins du monde. Au contraire, je me sens aussi forte qu'un bloc de granit. Mais alors, pourquoi trembles-tu? Je tremble car mon amour pour Allah est immense, et je sais qu'il me regarde. Il nous regarde tous, rétorqua placidement ma mère. Tu te trompes, maman. Allah regarde seulement ceux qui sacrifient tout pour lui, ceux qui se placent corps et âme sous sa lumière. Depuis que tu es à l'université, Samira, tes mots ont bien changé, et je trouve que tu as perdu de ta joie de vivre. Je n'ai jamais été aussi heureuse. J'ai rencontré de nouvelles personnes qui m'ont ouvert l'esprit et redonné la liberté. Merci pour ta délicatesse, ma fille. Est-ce que je t'ai élevée sous une cloche de verre? Tu ne m'as pas élevée pour que je puisse accéder à la vraie parole de Dieu, lança ma sœur avec emportement, comme si ma mère lui avait caché la vérité d'Allah. Elle s'assit à son tour, se frotta le visage avec ses mains. Pendant quelques secondes, son esprit sembla égaré dans le silence, puis elle fixa ma mère. Nous devons tous apprendre à écouter la parole d'Allah. Ce que nous avons fait pour lui jusqu'à présent n'est rien. Désormais, tous nos gestes, nos actes et nos pensées doivent être tournés vers lui, sans quoi les portes du paradis nous resteront fermées. Tais-toi. Tes mots me font mal, comme si je n'étais pas musulmane. Je ne veux plus t'écouter. Pourtant, il le faudra bien, car c'est la volonté d'Allah. Cette discussion me glaça le sang. Pourquoi Samira était-elle aussi dure dans ses propos? Ma mère pratiquait la prière quotidiennement. Elle nous éduquait sans faire de différence entre nous, prêtant à chacun une égale attention, remplissant au mieux son rôle de mère. Elle n'avait à rougir de rien, si ce n'est de ses nombreuses disputes avec son époux. Mais elle n'en était pas responsable puisqu'elle n'avait pas voulu ce mariage. Au contraire, elle avait accepté son sort malgré sa peine et travaillait sans relâche au bien-être de sa famille. Elle s'était battue pour que nous vivions sous notre propre toit. Que pouvait-elle faire de plus pour mériter l'amour d'Allah? Ma sœur prenait un virage qui annonçait des jours difficiles. Son changement d'attitude se refléta dans ses vêtements. En quelques mois, leurs couleurs attrayantes glissèrent vers le gris, et chose surprenante chez elle qui s'habillait d'habitude plutôt court, ses jupes lui descendaient à présent jusqu'aux mollets. Elle s'enfermait avec ses deux sœurs plus jeunes dans leur chambre pour discuter à voix basse d'Allah et de l'islam. Je remarquai que celle-ci commençait à l'imiter. Quant à l'aînée, elle refusait d'écouter sa cadette. Le ton montait entre elles. L'autre ne renonçait pas, et lui mettait la pression. Elle s'opposait à sa façon de s'habiller, intervenait dans sa vie privée et son comportement. L'atmosphère était devenue électrique. Ma mère devait intervenir pour les calmer. Avant, il y avait des disputes banales et quotidiennes, du genre « Pourquoi tu m'as pris mon jean sans me le demander ?» À présent, j'entendais ma sœur aînée crier « Occupe-toi de toi-même et laisse-moi vivre ma vie ». Ma grande sœur avait été élevée de façon libre et indépendante. Elle ne supportait pas que l'on décide pour elle. La tenue de ma deuxième sœur était devenue la propagande de son nouveau discours, mais cela ne suffisait pas. Elle se transforma en une véritable prosélyte. Elle avait jeté son dévolu sur notre famille, et, évidemment, ce fut bientôt mon tour. « Dis-moi, Karim, me demanda-t-elle, sais-tu qui est Allah? Quelqu'un qui nous veut du bien, et un jour on partira chez lui au ciel. C'est bien, je vois que tu as compris l'essentiel. La vraie vie n'a pas lieu sur terre mais dans le ciel, aux côtés d'Allah, c'est ce qu'on appelle le paradis. Oh, je connais les choses qui se passent dans le ciel. J'aime bien regarder les étoiles, je comprends quand elles me parlent. Qu'est-ce que tu dis là? Les étoiles ne parlent pas. Bien sûr que si. Tu ne sais pas les écouter, c'est tout. Derrière elles, il y a des êtres qui ressemblent à des animaux et à des arbres et qui nous parlent. Et je vois aussi le visage d'Omizora qui me parle et m'accompagne de là-haut. Tu as beaucoup d'imagination, Karim, mais il faut que tu m'écoutes. Quand tu étais un tout petit garçon, je me suis occupé de toi. Tu dois me faire confiance.
Au-dessus de ces êtres dont tu parles, il y a Allah. Nous devons tous aller vers lui car notre place est à ses côtés. Notre vie sur terre n'est qu'un passage. Il n'y a rien de bon ici-bas. Pour espérer rejoindre Allah, nous devons respecter un certain nombre de règles. Parmi elles, la prière est la plus importante. Dorénavant, je te recommande de la pratiquer tous les jours. La prière? Mais j'ai l'impression que je prie déjà depuis longtemps. Tu fais fausse route, Karim. Je vais t'apprendre comment se pratique la prière. Si cela peut te faire plaisir. Mais dis, pourquoi tu te querelles autant avec maman? Ce ne sont pas des querelles. Je ne veux que son bien. Pourtant, ça la rend malheureuse. Rassure-toi, nous allons tous devenir de bons et vrais musulmans. Parce que nous ne sommes pas des vrais musulmans. Non, un vrai musulman doit être soumis complètement à Allah pour gagner son paradis. Et comment on se soumet à Allah? C'est ça que je vais t'apprendre. Et toute la famille se soumettra à Allah. Forte de ses premières victoires, ma sœur s'activait plus que jamais. Elle se rendait à des rendez-vous avec ses nouveaux amis pour discuter de religion et de politique. À la maison, elle commença à déverser pour un oui pour un non des déclarations frénétiques sur l'enfer, le paradis et l'Occident, le grand ennemi de l'islam. Son regard n'était plus le même. Quelqu'un se cachait-il derrière elle pour la manipuler? L'inquiétude de ma mère grandissait. Elle voyait que sa fille traversait une période délicate, qu'elle était victime de ses mauvaises fréquentations. Mais elle s'accrochait à l'espoir que celle-ci retrouve bientôt sa vraie nature. Cela lui semblait impossible qu'une personne bien éduquée et nantie d'un bon niveau d'études se laisse manipuler. Elle ne voulait rien imposer à ses enfants, préférant qu'ils assument leur choix par eux-mêmes, en toute responsabilité. Je me rappelle que lorsque mon petit frère voulait toucher l'eau chaude dans la salle de bain, elle le laissait faire. Quand il s'était brûlé, elle le consolait en riant, disant que, comme ça, il ne la toucherait plus. Elle nous avait éduqués ainsi. Elle ne voulait pas que nous vivions ce qu'elle-même avait vécu, ne pas avoir le choix de ses expériences et de son conjoint. Elle avait souffert toute sa vie de son mariage forcé et refusait que ses enfants connaissent le même sort. Non, ça ne pouvait pas arriver dans sa famille. Elle avait tout fait pour nous protéger de cela. La grande faute que commit ma mère fut de ne pas agir à temps face à ce danger, parce qu'elle croyait à la liberté de conscience de chacun. Hélas, elle sous-estimait le danger. Elle n'imaginait pas les multiples méthodes d'infiltration et de manipulation au moyen desquelles l'islamisme maintient sa coupe sur les personnes qui tombent dans son piège. Ma sœur était tombée dans un de ces pièges. L'amour d'un islamiste et le vœu de devenir une femme exemplaire au service d'Allah dans le mariage, qui est le rêve de toute fille de cet âge. Cette méthode a été utilisée parmi d'autres par Mohammed lui-même. Pour obtenir l'alliance d'une famille ou d'une tribu et propager l'islam, il épousait une de leurs filles. On voit cela aussi en Europe parmi beaucoup de convertis à l'islam. L'amour et le mariage sont un des plans de l'islamisme pour infiltrer la société. Aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser que cette situation qui est à l'origine du malheur de notre famille préfigurait ce que la Tunisie vit aujourd'hui. La fuite de Ben Ali a permis à un parti politique à vocation islamiste d'agir en toute impunité sur une population tunisienne encore fragile, manquant d'expérience dans le domaine de la liberté démocratique et en majorité sous l'emprise de l'islam. Ce parti a mis à profit cette emprise religieuse pour embobiner des milliers de familles comme la nôtre et arriver au pouvoir. Donc, ma mère ne voulut pas intervenir dans les choix de ma sœur et les choses empirèrent. Cette atmosphère délétère précipita un autre événement. Ma sœur aînée était courtisée par un de ses amis, un homme de grande taille, de physionomie et d'allure occidentale. On aurait dit un Allemand. Comme il était bon, bien élevé et avait un travail stable, ma mère encouragea ma sœur à se marier avec lui. Ne supportant plus la tension qui régnait à la maison, celle-ci accepta très vite. Il vint avec sa famille demander sa main, et mes parents furent d'accord pour que le mariage ait lieu à la fin de l'année 1976. La cérémonie du mariage organisée par mes parents à la maison nous enchanta. Ce fut un mariage moderne à la tunisienne. Ma grande sœur portait une robe blanche, symbole de lumière et de joie. Après les cérémonies qui durèrent 3 jours et 3 nuits, elle partit de la maison avec son mari pour construire sa vie de famille. Ma mère éclatait de joie car cette union augurait d'un grand bonheur pour sa fille. Elle était heureuse de l'avoir trouvé sa route et être indépendante. Mais ces noces n'avaient été qu'un moment de répit. Dès le lendemain, le régime intégriste reprit ses droits à la maison. Ma deuxième sœur se retrouvait sans rival pour s'opposer à son dessein, nous obliger à devenir de bons musulmans au service d'Allah, à son idée à elle. Le cyclone de la révolution islamique.
À l'approche des fêtes de fin d'année 1976, ma sœur manifesta son opposition. Pour elle, pas question de fêter la fin de l'année, c'était une fête occidentale, et l'islam l'interdisait. Bien sûr, ma mère ne l'écouta pas. Si tu ne veux pas faire la fête avec nous, tu es libre de rester dans ta chambre. Ma sœur répondit du tac au tac. Hors de question que j'assiste à la présence du péché devant moi sans agir. C'est à vous de quitter la maison pour cela. Je refuse d'accepter que cette demeure soit souillée par le péché. Mais voyant qu'il lui était impossible de convaincre ma mère, elle changea de stratégie. Elle joua des faiblesses de mon père avec une perfidie consommée. « Papa, crois-tu que tu es vraiment le maître chez toi ? Tu connais le caractère de ta mère. C'est une rebelle, maugréa mon père. Que nous disent le Coran et les hadiths à propos du rôle de l'épouse dans le foyer ? Tu ne vas pas tarder à me l'apprendre. La femme ne peut agir sans le consentement de son époux. La femme est le bras droit de l'époux. Elle propose, son mari décide et ordonne. Le hadith voit juste, dit mon père. Et que fait ton épouse ? As-tu déjà une seule fois pu contrôler ses actions ? Tu le sais aussi bien que moi, ma fille. Mais ce n'est pas tout, continua ma sœur. Un maître de maison passe-t-il son temps loin de sa femme ? Sort-il constamment avec ses amis ? Boit-il de l'alcool ? Si tel était la vie d'un maître de maison, quand pourrait-il prier ? Tu m'en demandes beaucoup, mon enfant. Ce n'est pas moi qui te le demande, c'est Allah. Et qu'est-ce que je devrais faire pour plaire à Allah ? Tu as beaucoup à faire. Je vais t'apprendre le chemin d'Allah qui va te rendre maître de ta famille, mais tu devras suivre ce que je te dis. Je suis d'accord, si cela doit plaire à Allah. Nous l'entendions presque ajouter en son fort intérieur. Et si cela me permet de soumettre leur mère et de me rendre le vrai maître de la maison. Après cette discussion, mon père changea ses habitudes. Il était presque tout le temps à la maison, criait et assonnait ses volontés comme un chef de tribu barbare. Ces ordres devaient être exécutés à la lettre sans discussion. Les disputes entre mes parents devinrent quotidiennes. La tension était très forte à la maison. Les filles se cachèrent dans leur chambre, et mon petit frère et moi fuyions vers le jardin. Quant à ma mère, ou bien elle était dans sa chambre en train de pleurer, ou bien à la cuisine en train de préparer le repas, le visage pâle et les larmes dans les yeux. Malgré toutes les tentatives de ma sœur de l'empêcher, le nouvel an fut fêté, mais de façon modeste. Ma mère avait préparé un grand gâteau et des bougies, et on passa le réveillon devant la télé. Cette fin d'année fut une des plus tristes que j'ai connues, et ce fut la dernière fois que l'on fêta le jour de l'an à la maison. L'ambiance était tendue. Ma mère se forçait à sourire. Mes 3 plus grandes sœurs présentes avaient choisi de rester dans leur chambre, loin de nous, pour ne pas pécher et participer à ce qui était selon elles une infidélité à l'islam. Quant à mon père, au lieu d'inviter ses amis à la maison comme il le faisait depuis que l'on avait déménagé à l'Ariana, il préféra sortir passer le nouvel an avec ses amis, sans rien ne dire à personne, oubliant tout ce que ma sœur lui avait dit. Il rentra au petit matin complètement ivre, en marchant sur la pointe des pieds pour que personne ne le sache. C'était la première fois que je voyais mon père se cacher comme un voleur. D'habitude, quand il rentrait ivre à la maison, il réveillait tout le monde par son agitation. Cette nuit-là, je discernais chez lui la peur profonde que l'islam instigue au cœur de l'individu. Le lendemain matin, je me réveillai en entendant ma deuxième sœur faire la prière du matin avec les 2 autres. Je l'entendis demander tout haut pardon à Allah pour le grand péché qui avait été commis dans la maison le soir précédent. Elle demanda le soutien et la force d'Allah pour combattre le péché où qu'il se trouve. La chambre des garçons étant collée à la chambre des filles, j'entendais toutes ces suppliques. J'en eus la chair de poule. Je sentais que cette journée du Nouvel An n'allait pas se passer sans dégâts, surtout quand je l'entendis dire qu'elle était prête à donner sa vie pour que l'islam soit appliqué à la maison. Une grande révolution islamique était en train de se préparer. Je croisais les doigts en attendant ce qui allait se passer. Ce premier jour de 1977. Quand ma mère se leva, je n'entendais plus Samira implorer Allah, mais mes 3 sœurs chuchotaient pour que personne ne puisse les entendre. J'attendis un peu avant de me lever pour rejoindre ma mère dans la cuisine. Celle-ci était en train de faire le ménage, comme toujours. Elle avait l'air contente de nous avoir permis de fêter le Nouvel An, malgré l'opposition de Samira. Mais il y avait aussi de la tristesse dans ses yeux parce que les 3 plus grandes filles n'avaient pas participé à la fête. Quand j'entrai dans la cuisine, elle fut surprise. « Pourquoi te lèves-tu si tôt ?» demanda-t-elle lorsqu'elle me vit. « Va donc te reposer. Je te réveillerai quand le petit déjeuner sera prêt. » « Non, répondis-je, je n'arrive pas à dormir. J'aime mieux aller voir mes animaux. » J'ouvris la porte donnant sur le jardin et sortis m'occuper de mes animaux.
jusqu'à ce que j'entende de violents éclats de voix dans la cuisine entre ma mère et mon père. Ma mère reprochait à celui-ci de s'être montré faible devant ses filles. Au lieu d'affronter la situation avec courage et de passer le réveillon en famille comme d'habitude, il avait préféré fuir et aller passer le réveillon à l'extérieur comme un lâche pour ne pas affronter sa fille qui cherchait à imposer sa loi à la maison. Mon père ne supporta pas cette franchise. Comme il se sentait coupable, il prit le parti de crier, traiter ma mère de tous les noms et de partir en claquant la porte. Peu après, voyant la voiture de l'ami de mon père se garer dans la rue, je courus pour lui ouvrir le portail avant qu'il ne sonne, mais je fus intercepté par Samira, qui l'avait vu de la fenêtre de sa chambre et qui m'ordonna de lui dire que notre père n'était pas là. Sans trop comprendre, je partis m'acquitter de cette commission. Dès qu'il me vit, notre ami m'embrassa et me dit de l'aider à porter les cadeaux qu'il avait apportés pour le nouvel an. Lorsque je lui eus dit que mon père était absent, il sourit. « Je ne suis pas venu pour voir ton père. J'ai passé toute la nuit avec lui. Je suis venu pour vous voir, vous. » Ne sachant plus quoi dire, je pris les cadeaux avec lui et nous rentrâmes. Il frappa à la porte du jardin avec des coups rythmés en chantant « Bonne année 1977 pour mes plus chers amis en ce monde ». Mais personne ne répondit. Il se retourna vers moi, interrogateur. « Est-ce qu'il n'y a personne à la maison ?»« Si, répondis-je. Tout le monde est là sauf mon père. » Donc, il continua de frapper de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'on entende derrière la porte la voix de Samira. « Rentre chez toi, tu n'as plus rien à faire ici. Ne reviens plus dans cette maison pour la salir, démon que tu es. Pars loin de nous et de notre père, et laisse-nous vivre dans le droit chemin d'Allah. » L'ami de mon père n'en revenait pas. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» s'exclama-t-il en se tournant vers moi. Je ne trouvais rien à lui dire. Je vis son visage se fermer. Il entassa les cadeaux devant la porte et m'embrassa en me disant « Passe le bonjour à ta mère. » Puis il reprit sa voiture et partit sans se retourner. Quelques minutes après, Samira sortit, la tête enveloppée d'un voile et le corps recouvert d'une sorte de cape de manière à cacher ses formes, ne laissant apparaître que son visage et ses mains. Je ne la reconnus pas tout de suite. Je n'avais jamais vu de ma vie ce genre d'habit. Je ne connaissais le sefsari traditionnel tunisien que ma mère portait quand elle sortait comme beaucoup de femmes de son âge. Mais l'habit que portait ma sœur, je ne l'avais jamais vu auparavant sur une femme. Mais ce qui me choqua le plus, ce fut de voir ma sœur, très en colère, démolir et casser les cadeaux qu'avait apportés l'ami de mon père. « On n'a pas besoin des cadeaux d'un démon !» criait-elle. « On n'a pas besoin des cadeaux d'un homme impur !» Ensuite, elle ramassa tout dans un sac poubelle et me dit de le jeter. Effrayé, j'exécutai sans discussion ce qu'elle m'ordonnait. J'étais choqué, mais je ne pouvais rien faire. Je rentrai à la maison la tête baissée. Je cherchais ma mère, mais elle s'était enfermée dans sa chambre et ne voulait voir personne. Quant à mes frères et sœurs, ils étaient dans la cuisine en train de prendre le petit déjeuner. Samira m'appela pour manger comme si de rien n'était, et je m'assis à table sans un mot. Personne ne parlait. La tension était massive. Quand mon père rentra, ma deuxième sœur se précipita dans le couloir pour lui parler. « On ne veut plus voir dès maintenant ton ami ni aucun de tes amis venir chez nous. Est-ce que tu oublies que tu as des filles et que tu dois les protéger ?»« Justement, ma fille, je voulais les prévenir. C'est juste que je n'ai pas trouvé le temps de le faire. »« Pas la peine, j'ai fait cela à ta place. Ton meilleur ami vient de passer et je l'ai renvoyé. Comme ça, il le dira aux autres, et tu n'auras qu'à le leur confirmer. »« Pas de problème, ainsi soit-il. »« Papa, est-ce que tu as compris ou pas ce dont on a discuté l'autre fois ?»« Oui, bien sûr, ma fille, et je suis en train de faire des efforts. »« Quels efforts ? Hier, tu es parti le soir et tu n'es revenu que le matin. Tu sais, ma fille, le diable me tente. Prie Allah pour qu'il m'aide. Il faut que tu le veuilles. Allah ne change pas les gens qui ne veulent pas changer. Qu'Allah m'aide pour être à son service. Elle est où, ta mère ? Elle est dans sa chambre. » Mon père entra dans la chambre et referma la porte. Apparemment, il cherchait à calmer les choses avec ma mère. Effectivement, celle-ci sortit pour préparer le déjeuner, et on déjeuna tous ensemble. Mais le climat était toujours délétère. Après le déjeuner, mes sœurs voulurent aider ma mère au ménage. Mais celle-ci les renvoya, et elles repartirent dans leur chambre faire la prière de midi ensemble. L'après-midi se passa calmement jusqu'à 16 heures environ. Samira nous appela dans leur chambre, mon petit frère et moi. « Est-ce que vous êtes prêts à faire une chose qui fera beaucoup plaisir à Allah ?»« Comme quoi ?» demandai-je prudemment, ne voyant pas où elle voulait en venir. « Tu n'as pas confiance en moi ?»« Si, je veux juste savoir ce que tu veux exactement. »
Ce n'est pas moi qui le veux, c'est Allah. Que veut-il exactement de moi, Allah? Pas uniquement de toi, mais de nous tous. Et toi, si tu veux faire plaisir à Allah, tu dois participer avec nous à ce qu'on va faire pour qu'il soit content de nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vais vous expliquer. L'islam a vaincu seulement après que notre cher prophète a décidé de conquérir la Mecque et de démolir les idoles autour de la Kaaba. Cela a nettoyé la maison d'Allah. Donc, on va baptiser ce jour du Nouvel An, le jour de la démolition des statues. Et on va nettoyer notre maison pour qu'elle soit une maison pure et sainte pour Allah seul. Tu vas allumer un grand feu. Faire un feu dans le jardin, bien sûr, ça me convenait. Pour moi, c'était un simple jeu d'enfant. Je ramassais avec mon petit frère les branches et les papiers et j'allumais le feu en criant d'excitation, inconscient de ce qu'il allait se passer. Nous vîmes alors mes sœurs sortir, portaient des valises de vêtements. Samira déclara que c'était des vêtements de Satan, et elle commença à les brûler l'un après l'autre. « Allah est grand, la vérité est devenue et le mal est parti », criait-elle. Parmi ces habits, il y avait ceux que l'invitée américaine avait donnés l'année précédente. Après les vêtements, ce fut le tour de leur boîte de maquillage et de tout ce qui rend une femme belle. Elles brûlèrent ensuite des tableaux que Samira avait peints elle-même. Elle qui aimait tant le dessin et la peinture. Ma mère regardait tout ça sans rien dire depuis la fenêtre de la cuisine. Quant à mon père, il n'intervint pas non plus. C'étaient leurs propres affaires que les filles étaient en train de brûler. Il n'avait donc aucune raison d'intervenir. Mais une fois commencé, le ménage par le vide ne s'arrêta pas là. Après avoir brûlé toutes ces affaires contraires aux principes de l'islam, Samira me dit d'aller chercher toutes les bouteilles de vin, remplies ou non, et même les verres à vin de la cuisine, et aussi le tire-bouchon. Je rentrai avec mon frère faire ce qu'elle demandait. Dans la cuisine, ma mère s'interposa. « Ne touchez à rien avant d'avoir demandé la permission à votre père. Celui-ci ne fut pas contre, et même, il vint avec nous pour tout nous donner. Nous avons commencé à casser tout ça avec des pierres tandis que ma deuxième sœur criait des slogans islamistes. Quand elle vit que mon père assistait à ce carnage sans s'y opposer, elle sourit. « Le bien est venu et le mal est parti », dit-elle d'un ton de triomphe. « Gloire à Allah Tout-Puissant. En tout cas, c'est fini, marmotta mon père. Je ne vais plus boire cette saleté, qu'Allah m'aide pour suivre le bon chemin. Dès aujourd'hui, je me mets à la prière. C'était une scène un peu spéciale, mais je me réjouis sincèrement. Je croyais qu'une page venait d'être tournée, et que notre famille allait vivre une page plus heureuse à compter de ce jour du Nouvel An 1977. Ma deuxième sœur ne s'arrêta pas là. Elle alla dans la maison décrocher les tableaux et les photos de famille qui décorèrent les murs des chambres et du couloir. Elle nous dit que les anges n'entraient pas dans une maison où il y a des photos. Elle expliqua que faire des portraits et prendre des photos est interdit par l'islam, parce que ça revient à vouloir imiter Allah le Tout-Puissant. Celui qui prend en photo ou dessine un être vivant, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un être humain, Allah, le jour du jugement, lui ordonnera de donner vie à cette représentation. S'il échoue, il sera jeté en enfer. Mes sœurs étaient elles aussi passionnées de dessins à l'école, surtout de portraits. Elles avaient de jolis dessins. Elles les jetèrent dans le feu en demandant pardon à Allah. Quand mon père vit qu'elles commençaient à brûler les photos, il devint tout pâle. Mais après que ma sœur eut parlé de la punition des photographes et des dessinateurs par Allah, il trembla encore plus. « D'accord, » décréta-t-il. « À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus prendre personne en photo, c'est fini. Allah doit me pardonner pour tout le mal que j'ai fait dans ma vie. » Ma sœur lui lança un regard acéré. « Pour prouver à Allah que tu regrettes et pour qu'il te pardonne, tu dois brûler toutes les photos que tu as prises, dit-elle, implacable. Mon père était passionné de photos, c'était son loisir préféré. Depuis sa jeunesse, il avait toujours un appareil photo sur lui. Il nous prenait en photo presque tous les jours et faisait des photos à chaque endroit où il allait, surtout dans les grandes occasions. En presque 30 ans, il avait archivé de dizaines de milliers de photos avec leurs négatifs. Il avait même des daguerréotypes, des négatifs en verre très anciens, car en plus des photos qu'il prenait lui-même, il collectionnait des photos qui dataient du début du siècle. Il avait aussi un nombre important de photos où figurait Bourguiba, prises pendant les événements de l'indépendance. C'était presque inimaginable le nombre de photos que mon père avait accumulées. Dans le couloir, il y avait 2 grands placards contenant chacun au moins 6 étages remplis d'albums photos, de clichés et de négatifs. Des archives inestimables. Je vis mon père partir avec ma sœur pour sortir toutes ces photos et les balancer dans le feu en criant les mêmes slogans. Les négatifs en verre éclatèrent à la chaleur.
Tout partit au feu jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien et que les placards fussent complètement vides. 20 ans après, je sus que ma mère avait caché 3 packs de photos sous son lit. Ensuite, elle les a sortis de la maison sans que personne le sache et est allée les cacher chez sa sœur à Tunis, dans la Médina. Quand elle m'informa de leur existence, je partis les chercher pour les garder avec moi. Malheureusement, j'ai perdu 2 packs, mais il m'en reste aujourd'hui un qui contient les aperçus de centaines de photos. Samira brûla tout ce qu'elle trouvait de contraire à la loi d'Allah, même les livres. Mes sœurs lisaient beaucoup de romans, et ce jour-là, des centaines de livres furent brûlés au nom d'Allah. À part le Coran, les livres d'études et ceux sur l'islam que ma sœur avait apportés à la maison, rien ne resta. Cette opération dura des heures, jusqu'au coucher du soleil. Ça n'en finissait pas. Je me souviens de ce jour comme du plus long de ma vie. Le cyclone de la révolution islamique venait de passer sur notre maison familiale. Après cette journée, plus rien ne fut comme avant. Ce qu'il venait de se passer chez nous rappelle ce qu'il s'est passé au temps de Mohammed dans des milliers de familles. Détruire tout ce qui contredit l'islam, quelle que soit sa richesse historique, affective et culturelle, effacer totalement le passé pour construire une nouvelle histoire, annihiler les identités pour créer une seule et unique identité islamique. Je retrouvais tout cela bien plus tard dans les livres sur l'histoire de l'islam. Je compris alors parfaitement les événements historiques à travers ceux qu'avait vécu ma famille. Nous étions passés brutalement d'un islam traditionnel tolérant et hérité à un islam extrémiste qui ne respecte rien, qui condamne et détruit tout sur son passage. Avant, dans la famille, il n'y avait que ma mère qui faisait la prière, et elle était la seule à se couvrir de l'habit traditionnel. Malgré cela, nous n'y avions jamais vu de l'intégrisme. Bien au contraire, elle était tolérante. Elle ne demandait pas à mes sœurs de porter ses habits et n'obligeait aucun d'entre nous à faire la prière. Pour elle, chacun était libre et responsable de soi-même. Elle nous avait inculqué cet esprit de tolérance et d'amour dès notre plus jeune âge. Personne ne doutait de son islam ni de sa sincérité jusqu'à ce que l'islamisme rentre dans notre famille. L'islam conquérant des débuts, agressif, violent. L'islam de haine et de soumission qui force les autres à le suivre en détruisant et brûlant par le feu tout ce qui le contredit. Après ce jour, ma mère devint la mécréante de la famille. Elle perdit de son ascendant, et mon père s'engouffra dans la brèche ouverte. Peu à peu, il haussa le ton, se posa en redresseur de tort, surveillant les faits et gestes de son épouse. Par l'entremise de ma sœur, il s'accordait la place de chef dont il avait toujours rêvé secrètement. Ma mère vit son autonomie diminuer. Bientôt, elle ne put plus rien décider sans l'accord de son mari. L'éducation des enfants, l'entretien de la maison, le choix des menus, les dépenses, tout cela devait désormais obtenir l'approbation du maître. Après sa déception amoureuse, elle subissait là son 2e échec. Un échec épouvantable. Ses enfants ne la soutenaient plus, sinon du bout des lèvres, craignant la colère de ma sœur, devenue la représentante de Dieu dans la maison. Le mauvais climat conjugal qui régnait à la maison nous avait fragilisés. Nous étions des enfants encore influençables et manquions cruellement d'esprit critique. L'intégrisme gangrenait notre famille. Mes sœurs décidèrent de porter elles aussi le zaï islami ou tenue islamique. Ma 2e sœur commença à nous enseigner la prière. Elle en parlait comme s'il s'agissait d'un bilan comptable. Plus on multiplie le nombre de prières dans la journée, plus on a de chances de gagner le paradis. D'après elle, ce qui différenciait le musulman du mécréant, c'était l'abondance de prières. Donc maintenant, tout le monde devait se soumettre et faire un maximum de prières quotidiennes pour plaire à Allah le Tout-Puissant. Moi-même, j'étais pris dans l'engrenage. Je me mis à la prière ainsi que les autres. La famille sous la dictature islamiste. La manœuvre de ma sœur avait parfaitement réussi. Elle imposait à présent toutes ses volontés par l'intermédiaire de l'autorité paternelle. Ce système renforçait l'estime de soi de mon père, qui croyait agir en vrai musulman en sévissant au moindre écart de notre part. Au fond, il était religieux par intérêt. Mes frères et sœurs vivaient pris dans la peur. Samira nous avait à l'œil et intervenait dès que l'un ou l'autre faisait ou disait quoi que ce soit. Si l'on mentait, ne priait pas ou ne suivait pas à la lettre la volonté d'Allah, on allait brûler dans les flammes de l'enfer. Comme tout le monde, j'étais terrorisé. Mon cœur m'inclinait à penser qu'elle se trompait, mais ma raison de préadolescent me conseillait de céder à ses ordres pour éviter le pire. Malgré mon jeune âge, je percevais nettement l'irréversible fracture qu'elle avait provoquée au sein de la famille, à tel point que la maison ressemblait à un univers carcéral,
où les murs et les meubles semblèrent chargés de la noirceur de nos relations. Avant, le dimanche était consacré à la plage ou au belvédère pour changer d'air et s'amuser, mais cela avait changé. Le jour de repos de la semaine était devenu le jour d'Allah. Ce jour-là, ma sœur nous emmenait à la mosquée suivre des leçons sur l'halakha, la législation islamique, l'équivalent du catéchisme pour les chrétiens. Là, les religieux nous enseignaient la façon dont un musulman doit se comporter. En fait, les thèmes abordés contenaient les prémices de l'intégrisme. Cet enseignement visait à former la nouvelle génération qui irait bientôt combattre les traîtres, autrement dit les musulmans occidentalisés, et les conspirateurs, en clair les occidentaux. Tout cela se pratiquait par petites touches. Fidèle à son esprit combatif, ma mère luttait contre le despotisme de son mari. De même, elle se dressa avec violence pour balayer la vague extrémiste initiée par ma sœur. Où allait-elle puiser une pareille force après tant d'humiliations? Que les femmes qui souffrent dans l'ombre d'un époux tyrannique la regardent et suivent son exemple. Malheureusement, sa véhémence demeurait infructueuse. Sa propre mère, son seul soutien, n'était plus là. Son isolement était trop grand. La famille s'enlisait dans le marasme de l'Inquisition. Les temps avaient échangé. Après les vacances d'hiver, ma deuxième sœur annonça à mes parents qu'elle avait rencontré l'homme de sa vie à l'université et qu'elle désirait se marier. C'était, dit-elle, un être brillant, plein de bonté, qui avait longuement réfléchi à l'histoire du pays et qui concevait de grands projets pour l'avenir de l'islam. Son étude des textes sacrés lui avait inculqué un sens profond de la religion. De plus, son savoir en matière économique le rendait capable d'intégrer la religion aux réalités du monde moderne. Il adhérait au mouvement islamiste et prônait la révolution religieuse comme seule issue envisageable pour sortir l'Afrique du Nord de l'ornière. Ma sœur avait rencontré cet être d'exception au cours de réunions féministes tenues sur le campus de l'université. Au début de sa conversion à l'islamisme, elle n'avait pas imaginé la dimension politique qu'une certaine élite intégriste allait donner au mouvement des femmes. À l'origine, leur regroupement cherchait à combattre le culte de la femme-objet entretenu par l'idéologie occidentale. Il s'agissait d'un mouvement pseudo-féministe imitant ceux qui ont germé dans les pays européens au début des années 60. Les fondatrices de ce courant de pensée se distinguaient par un haut niveau d'études. Elles voyaient, à tort, dans le retour aux valeurs de l'islam un moyen de rendre à la femme sa dignité. Le fait d'inciter au port du voile et de la tenue traditionnelle était avant tout un acte politique. Il fallait anéantir l'image de la femme objet sexuel pour imposer sa reconnaissance en tant que personne à part entière. La religion servait le féminisme. Mais ce mouvement fut peu à peu infiltré par les religieux extrémistes. Comble de l'ironie, ce féminisme politique sombra dans le fanatisme religieux par la volonté masculine. Cet homme, Salah Karkar, changea pour le pire sa vie à elle et celle de notre famille. Il est probable que ce fut lui qui prit l'initiative de la rencontre avec ma sœur, remarqué par tous pour sa vivacité et son entrain. Cette alliance cadrait avec sa stratégie. Lorsque ma mère apprit l'appartenance de son futur gendre au mouvement islamiste, elle tenta de convaincre sa fille de renoncer au mariage. Si tu l'épouses, tu gâcheras ta vie comme tu as d'ailleurs déjà commencé à le faire. Il t'enfermera chez lui. Tu seras soumise à sa volonté jusqu'à la fin de tes jours. Ouvre les yeux, ma fille. Il est encore temps de réagir. Je me suis battu afin que tu deviennes une femme libre et indépendante. Comment peux-tu te laisser tromper de la sorte? Mon enfant, tu es faite pour l'amour et pour combler tes enfants de bonheur. Renonce à ce mariage, je t'en conjure. Sinon tu connaîtras un éternel supplice. Maman, je suis une femme accomplie. Je sais où trouver mon bonheur, rétorqua Samira. Allah m'a chargé d'une mission. Si je ne la remplissais pas, ma vie n'aurait aucun sens. Que Dieu te préserve, mon enfant, c'est tout ce que je peux te dire. Je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit, comme ce fut le cas pour moi. Mais j'espère que tu trouveras ton chemin avant que ce ne soit trop tard. J'imagine que ma mère dut se réfugier dans sa chambre après cela, et pleurer de longues heures devant la faillite retentissante qui frappait ses êtres les plus chers. Je me rappelle parfaitement l'impression que me fit mon futur beau-frère de quand il vint se présenter chez nous. Je ne le vis d'abord pas bien, car il se tenait en retrait derrière ma sœur, tel un rapace qui sait que la patience est l'assurance d'un festin royal. Il était de petite taille, bien en chair, la barbe clairsemée. Le trait mince et rentré de ses lèvres laissait deviner la sécheresse de son âme. Son front large transpirait, mouillant la racine de ses cheveux. Il y avait dans son regard une force opaque, quelque chose de tenace mêlant le fer et le roseau. Lorsqu'il me fixa, ses sourcils me semblèrent remuer très lentement, comme les pattes d'une araignée. Pour me dire bonjour, il me broya la main d'une façon que je n'oublierai jamais.
Après les civilités d'usage, il se servit une nouvelle tasse de thé, parlant de la pluie et du beau temps, l'air tout à son aise. « Vous voulez épouser notre fille » l'apostropha ma mère. « En effet, répondit-il. Je désire être son époux, je suis sûr de la rendre heureuse. D'après ce que m'a dit ma fille, vous êtes islamiste et révolutionnaire, continua ma mère. Ce dernier mot est un peu fort. Je suis en effet un fervent pratiquant, fier de sa religion, tout comme vous. J'étudie également les sciences économiques, car je veux participer au développement de mon pays. Je trouve que ma fille a bien changé depuis quelque temps. Sa pratique de la religion n'est assurément pas la mienne. Je ne partage pas ses idées. Votre fille est une personne admirable. Maintenant que je vous connais, je m'en rends compte davantage. Votre fille est courageuse. Dans son travail de tous les jours, elle défend les droits des femmes malheureusement souvent bafoués dans notre pays. Je ferai tout pour la protéger, comme c'est prescrit dans l'islam. Je ne sais comment vous croire. Je souhaite que ma fille poursuive ses études et qu'elle puisse exercer librement le métier qu'elle aura choisi. L'homme hocha longuement la tête, comme pour donner plus de poids à sa réponse. Cela va de soi. C'est aussi ma conception de la vie moderne. Je suis pour l'égalité des sexes. Si votre fille souhaite exercer un métier après ses études, elle sera libre de choisir. Assez avec tes questions, cria mon père. Cet homme est un bon musulman, un étudiant sérieux, promis à une grande carrière. Qu'il se marie, telle est ma volonté. Le futur marié était pressé de célébrer le mariage. Après avoir obtenu l'accord de principe de mon père, il revint une semaine après avec ses parents pour un accord officiel et fixer la date du mariage. Selon lui, il n'y avait aucune raison d'attendre. Si tout le monde était d'accord, le plus tôt serait le mieux. Les longues fiançailles faisaient partie des mauvaises traditions à changer pour bien appliquer l'islam transmis par le prophète. Mon père n'était pas contre. Ils fixèrent le mariage 2 mois avant la fin de l'année universitaire, pendant les vacances de printemps, le temps de tout préparer. En fait, le futur marié avait entrepris depuis plusieurs mois sur ma sœur un lavage de cerveau méticuleux. Celle-ci lui était à présent vouée corps et âme, privée de tout esprit critique comme de liberté d'expression. Par le travail de brute de son futur époux, la propagande islamiste était devenue son seul centre d'intérêt. Pire, une véritable obsession. Lorsqu'il s'agissait d'instiller au sein de ma famille un message politique, il n'apparaissait en aucun cas. Pour cela, il utilisait systématiquement la voix de ma sœur. C'était elle qui montait au front, endossant ainsi l'image de l'extrémiste illuminé. À ce titre, sa méthode en matière de déstabilisation psychologique s'inspirait des techniques les plus sophistiquées. Ce fut ainsi que Salah Karkar devint le véritable maître de la maison. Il venait régulièrement chez nous. Il était agrippé à nos murs et à nos esprits comme une sangsue. Protégé par mon père, il régentait nos journées avec le concours systématique de sa future épouse. Un climat de suspicion s'installa dans la maison. Tous s'observaient et se méfiaient les uns des autres. Moi, je demeurais suspendu à mes rêves. Il y avait toujours une part de mon esprit qui divaguait dans quelques régions reculées de l'univers. Mais son arrivée me donnait la chair de poule. Je m'attendais au pire. Quelle sorte de sévices moraux allait-il nous infliger encore? Il prenait toujours un air aimable pour nous parler, comme si nous étions des petits agneaux. Mais sa dialectique trahissait ses intentions réelles. Ses leçons sur le Coran, l'interprétation de la parole de Mohammed, l'histoire de la civilisation musulmane, convergeaient toutes vers un même but. Prouver que seule la religion islamiste pouvait sauver l'humanité et créer en nous la haine de l'Occident. Son projet consistait à nous transformer en soldats dociles de la machine de guerre prévue pour la future croisade islamiste. Notre flamme religieuse serait d'autant plus vive et tenace qu'il aurait préalablement semé dans notre cœur ces poisons mortels, le sentiment de persécution et l'esprit de revanche. Chaque fois que mon futur beau-frère venait à la maison, il observait tout, et avant de partir, il donnait des consignes à ma sœur sur ce qu'elle devait faire. Je remarquais que, à chaque fois qu'il était venu, ma sœur nous donnait des leçons de morale et des ordres. Je me rappelle aussi que sous prétexte de préparer la maison pour son mariage, elle changea tous les rideaux de la maison, ainsi que les couvertures des bancs et les coussins. Personne ne releva cet acte qui partait en apparence d'une bonne intention, mais je compris après coup que c'était juste parce que les tissus d'ameublement de la maison comportaient des couleurs, et surtout des dessins, chose abhorrée par l'islam. Salah Karkar avait dû le remarquer, et il avait donné pour mission à Samira d'y remédier. Celle-ci remplaça tout par un tissu uni et d'une seule couleur. Après cela, la maison sembla encore plus terne, manquant de couleur et de vie. Ma mère, bien qu'elle ne soit pas d'accord avec ce mariage, était contente que sa deuxième fille se marie. Après tout, c'était son choix. Comme toute mère qui prépare le mariage de sa fille,
Elle proposa à Samira des motifs de broderie pour sa chambre à coucher et pour l'oreiller, comme le veut la coutume. Mais ma sœur déclara que ce n'était pas la peine, qu'elle n'en voulait pas. Pour elle, tout ça n'était qu'une perte de temps et d'argent. Il lui suffisait que son mari soit un vrai croyant. Vu son amour pour Allah, elle pourrait dormir et manger n'importe où. Le plus important, c'était qu'Allah soit satisfait d'elle, parce que la vie n'est qu'un passage et que la vraie vie est auprès de lui. Ma mère fut profondément blessée de ne pouvoir participer à la préparation du mariage de sa fille. Mais elle espérait toujours que les choses s'arrangeraient avec le temps, et elle nous encourageait à tout mettre en œuvre pour réussir nos études, qui constituaient selon elle le principal espoir de vivre libre et indépendant. Elle ne baissait les bras en apparence que pour nous permettre d'étudier sans être trop perturbée. Dans le pire des cas, quand Samira serait mariée et aurait quitté la maison, elle reprendrait le dessus et remettrait les choses en ordre. Perdre une fille était préférable à perdre tous ses enfants. Mais ce raisonnement était vain, car le fiancé de ma sœur se chargea entre-temps des relations amoureuses de mes deux autres sœurs qui arrivaient à l'âge nubile. Il fallait leur trouver un mari digne de confiance, qui plus est fidèle à la parole du prophète. Il poussa le calcul jusqu'à dresser une liste des goûts et des attentes de mes sœurs, et à établir le portrait robot de l'homme que chacune rêvait d'épouser. Ainsi présenta-t-il à ma troisième sœur un militaire de carrière, et à la quatrième, un libraire qui s'occupait du journal El Marifa, La Connaissance, le premier journal islamiste tunisien publié par MTI. L'affaire fut conclue en un minimum de temps pour les deux. Mon père, dont la bêtise ne cessait de croître, accepta leur fiançailles et décida, pour fêter l'heureux événement, d'égorger le coq pour lequel j'éprouvais une grande affection. Je le suppliai de laisser la vie sauve à l'animal, mais il ne l'entendit pas de cette oreille, et acheva la besogne sous mes yeux pleins de larmes. Ma mère commençait à perdre l'espoir que ses trois filles soient plus libres qu'elle-même. Malgré cela, elle essayait par tous les moyens de détendre l'atmosphère. Mais ma deuxième sœur ne lui laissait aucune chance. Elle était toujours derrière elle. L'espace familial s'était transformé en une sorte de prison où personne ne pouvait exprimer son point de vue. Seule la parole d'Allah devait être entendue, rien d'autre. Le mariage de ma deuxième sœur eut lieu en avril 1977. Le régime islamiste n'autorisant ni la musique ni les fastes coutumiers, la cérémonie se déroula dans une tristesse incommensurable. Les femmes étaient séparées des hommes, et la mariée couverte de la tête aux pieds. Cela ressemblait plutôt à un enterrement. Il était interdit de prendre des photos, interdit que la cérémonie dure 3 jours et 3 nuits comme le veut la coutume en Tunisie, puisque cela ne faisait pas partie de l'islam, c'était contraire à l'islam. Tout se passa en un seul après-midi, le temps que les mariés se présentent devant un imam ami de mon futur beau-frère et de lire un peu de Coran, et le mariage fut fini. Il y eut un repas, un couscous fait avec la viande du mouton que mon père avait égorgé, puis chacun rentra chez soi, y compris les mariés. Ma sœur emménagea avec son époux non loin de chez nous. Ils avaient élu domicile dans une maison modeste, discrète, en accord avec la conduite islamiste dont le luxe est proscrit. Rien de gratuit, là non plus. Et quelques pas suffisaient à ma sœur pour franchir notre porte et continuer son travail de sape. Après que Samira fut partie de la maison, ma mère crut qu'elle pourrait reprendre les rênes de la famille. Hélas, cela ne dura que quelques jours. Celle-ci revint nous rendre visite presque tous les jours pour surveiller de près si on observait le véritable islam. Notre maison était devenue un point de passage dans ses tournées pour propager la parole d'Allah. Parfois, elle invitait chez nous des voisines qu'elle appelait ses sœurs dans l'islam, pour discuter et propager la parole d'Allah autour d'elle. Ma mère, inquiète de l'avoir négligé ses études, lui dit un jour sa façon de penser. « Est-ce que tu n'as rien d'autre à faire que du porte-à-porte ? Occupe-toi de tes études, ce serait mieux pour ton avenir. On ne sait jamais, avec un mari comme le tien, tu risques de te retrouver un jour seul. » Cela mit ma sœur en fureur. « Et je ferai quoi avec les études ? Trouver du travail ? Les études, c'est une perte de temps pour une femme qui doit fonder un foyer et élever ses enfants selon les principes de l'islam. Ce que j'ai étudié me suffit pour bien élever mes enfants, et ce que je suis en train de faire me servira après ma mort. Continuer les études ne me servirait à rien. Quand Allah me demandera ce que j'ai fait pour lui dans cette vie, tu crois qu'il va me demander mes diplômes ? » Ma mère en resta atterrée, se demandant si elle avait bien devant elle la fille qu'elle avait éduquée pour être une femme raisonnée et cultivée. Les propos lénifiants qu'avait tenus son mari n'étaient qu'un tissu de mensonges. En réalité, poussée par lui, elle avait abandonné ses études à l'insu de mes parents. Elle passait dorénavant ses journées à répandre la parole d'Allah parmi ses voisines. Peu de temps auparavant,
Elle était une étudiante brillante, et voilà qu'elle se lançait dans une carrière de bonimenteuse pendant que son mari continuait son cursus universitaire. Mon embrigadement. Dans les tourments, je m'endurcissais. Face à la dureté de la réalité, le rêve était mon refuge. Souvent, j'essayais de m'imaginer Allah. Un jour, pendant le cours d'arabe, le maître demanda à chacun des élèves ce qu'ils voulaient devenir plus tard. Certains voulaient devenir médecins, militaires ou policiers, d'autres architectes. Lorsque ce fut mon tour de m'exprimer, je dis sans réfléchir que je voulais devenir comme Allah. Un silence terrible pesa, et tous les regards se dirigèrent vers moi. Pétrifié, je vis le maître devenir tout rouge tandis que ses yeux brillaient de colère. « Quoi » cria-t-il furieux. « Qu'est-ce que tu veux devenir ?» De peur, je changeai de réponse et dis que je voulais devenir proche d'Allah. « Toi, proche d'Allah » s'exclama-t-il avec un air moqueur. « Oui. Eh bien, apprends d'abord à faire marcher ton esprit et à réfléchir. Après, tu pourras demander à être proche d'Allah, parce qu'Allah n'acceptera jamais près de lui un imbécile comme toi. » Ces paroles me cinglèrent. De ce jour, je décidai de changer. Fini les rêves d'enfant, les pertes de temps. Je devais tout faire pour prouver à Allah que je n'étais pas l'imbécile que l'on croyait. Et le moyen qui me parut le plus évident pour me rapprocher d'Allah fut de me soumettre corps et âme à tout ce que ma sœur et son mari m'ordonneraient. Les plus proches d'Allah, c'était forcément eux. Donc je ferai tout ce qu'ils me diraient sans poser de questions. Je peux dire aujourd'hui que j'ai alors délaissé à jamais mon enfance pour entrer dans cet autre monde qui devait me conduire plus près d'Allah. À la fin de l'année scolaire 1977, je commençais à perdre pied. Les études ne me passionnaient pas. Mon passé était comme un long sommeil traversé de visions, mon présent ressemblait à un enfer, et l'avenir ne me proposait que des perspectives floues et fastidieuses. Le seul bienfait de cette année-là fut que je passais dans la classe supérieure, chose normale pour un redoublant. En fait, j'arrachais juste la moyenne pour passer en classe de 6e année primaire. Cependant, comme j'avais réussi à passer, Salah Karkar s'intéressa à moi et me poussa à poursuivre mes études. Plus j'apprendrais, mieux je pourrais servir la cause islamiste et combattre l'ennemi. Autour de moi, la famille se déchirait. Dégoûtée, ma mère commençait à lâcher prise. Mon père s'était muni d'une nouvelle arme pour dresser ses enfants contre elle. Conscient de la situation déplorable de notre famille, il fermait les yeux. Il ne prêtait plus aucune attention à leurs études, les laissant vaquer à d'autres occupations. Grâce à cette ruse irresponsable, il renforçait son influence sur eux. La position de chef incontesté était si plaisante. Dans ce carnage, seule ma sœur aînée sortait son épingle du jeu. Elle avait réussi ses examens d'institutrice et prendrait son premier poste à la rentrée. Le début de l'été 1977 fut bien triste. Les baignades nous étaient interdites. Mon petit frère et moi devions nous rendre chaque matin dans une école coranique, puis à la mosquée pour la prière. Lors de mes 11 ans, ma deuxième sœur interdit que l'on fête mon anniversaire, sous prétexte qu'il s'agissait d'une tradition typiquement européenne qui ne méritait pas d'être suivie. Cet été-là, son mari vint régulièrement à la maison. Le processus de déstabilisation psychologique s'accéléra. Bourguiba était à la botte de la France et des autres pays occidentaux, clamait-il. Il était incapable par conséquent de libérer le peuple de l'esclavage néocolonial. S'il avait raison sur certains points, l'argumentation qu'il employait était sciemment exagérée. Elle malmenait la réalité et par là même déformait mon esprit malléable. À force de m'être martelé, ce discours commençait à pénétrer mon inconscient. Ces mots me baignaient dans l'imagerie du djihad, suscitant en moi une féerie macabre, me persuadant que les Occidentaux œuvraient sans cesse afin d'avilir les musulmans, de les opprimer et de leur voler leurs biens. Aujourd'hui, ce travail d'intoxication me ramène à la sagesse de ma grand-mère. Les monstres comme les djinns et les diables, Omizora, est-ce que ça existe? Le seul monstre en ce monde, mon enfant, c'est celui qui marche sur 2 jambes. Pendant l'été, le mari de ma sœur aînée nous invita, mon grand frère et moi, à passer 3 semaines dans une colonie de vacances dépendant de l'armée, près de Bizerte, au nord de la Tunisie. Nous pûmes ainsi échapper aux griffes du couple infernal. À Bizerte, nous logions dans une caserne proche de la mer. Pendant que mon frère s'intéressait à la vie de la caserne, je profitais pleinement de l'air marin. Enfin, je mesurais ce que signifiait le mot liberté. Cette révélation s'imprima au fond de moi. Sans doute même, cela fut ce qui me sauva quelques années plus tard. J'aimais tant cette sensation que j'en oubliais la corvée de la prière. Toutefois, comme par un fait exprès, notre environnement portait tous les signes de la guerre à venir. Les fusils,
les mitrailleuses, les avions de chasse, les bateaux de combat. Tout cet attirail belliqueux marquait également mon inconscient. Sentiment de liberté et vision de guerre cohabitèrent en moi au long de ces semaines, mariant l'exaltation à la crainte. De retour à l'Ariana, les fauves intégristes se jetèrent de nouveau sur moi, attisant mon sentiment de culpabilité d'avoir respiré la liberté et abandonné les prières, alors que ma deuxième sœur avait tellement insisté sur ce danger avant notre départ. Dès la rentrée des classes, 1977 et 1978, mes résultats scolaires s'annoncèrent médiocres. Je dus me rendre chaque soir chez Samira pour recevoir des cours particuliers. Ceux-ci portaient sur le programme scolaire mais aussi sur l'islam et le comportement d'un bon musulman. Elle insistait surtout sur le contenu religieux, bien que je sois dans ma dernière année de primaire avant de passer au collège. Elle répétait que c'était la seule chose que l'on emportait avec soi après la mort. Elle liait tout à la mort, au jugement dernier et à la vie éternelle, plutôt que de m'intéresser à l'étude. Quant à mon frère aîné, il lui avait été conseillé de façon indirecte par l'intermédiaire de mon père d'entrer dans un lycée militaire. Le mari de ma deuxième sœur s'y connaissait dans l'art de la guerre. Le plan était simple, infiltrer des hommes de main dans les secteurs stratégiques du pays, l'armée, les médias, etc. Recruter des émules qui iraient étendre la propagande islamiste à tous les quartiers afin de créer un véritable soulèvement populaire. Cela ne s'appliquait pas que dans notre famille. Des milliers d'autres à travers la Tunisie subissaient le même sort de façon comparable à des degrés divers. Beaucoup de Tunisiens qui ont été adolescents dans les années 70 se reconnaîtront dans ce récit. Quoi qu'il en soit, mon désintérêt pour les études s'accentua jusqu'à un point critique. Entre la goujaterie de mon père et la sédition morale infligée par mon beau-frère, les chances d'un renouveau paraissaient inexistantes. Vu le retrait de ma mère de plus en plus bafouée et humiliée, ma sœur s'était substituée à elle. Je ne pouvais plus me reposer sur aucune épaule fiable. Me sentant harcelé de toutes parts, je me repliais une fois de plus sur moi-même pour sombrer dans le rêve, ma bouée de sauvetage. Face aux désordres familiaux et à la tyrannie ambiante, cela me permettait de survivre. Je me façonnais mon propre monde avec des règles et des lois à moi. Dans mon délire, je conçus même un langage secret, créant un alphabet à l'aide de symboles dont je possédais seul la clé. Je me focalisais aussi sur l'histoire de l'islam que ma sœur me contraignait à ânonner. Je me pris de passion pour ces grands aventuriers, notamment Ibn Battuta, dont la vie trépidante attisait en moi l'amour des voyages, loin de la situation que je vivais. « Tu dois réussir tes études coûte que coûte pour devenir pilote de ligne », me serinait un jour ma troisième sœur. « Tu auras ainsi beaucoup d'argent, et tu pourras servir la cause de l'islam. » « Je ferai comme Ibn Battuta, rétorquai-je. Il n'était ni pilote, ni riche, ni studieux. Pourtant, il a voyagé dans le monde entier. Dans un pareil état d'esprit, mes mauvais résultats scolaires empiraient. Mon père se moquait ouvertement de moi. Il me disait « Si tu ne réussis pas cette année, je vais te faire une grande fête pour ton redoublement. » Torturé intérieurement, je n'exprimais pas ma souffrance, laissant macérer en moi les forces qui viendraient plus tard consommer ma revanche sur le monde des adultes. Les vacances de la fin décembre 1977 furent plus tristes encore que celles de l'année précédente, mais cette année allait être plus animée. Salah Karkar commença d'organiser des réunions secrètes chez nous avec d'autres membres islamistes sous prétexte que sa maison était surveillée par la police en civil. Il venait l'après-midi avec ma sœur, et d'autres personnes arrivaient chez nous discrètement. À la tombée du jour, la réunion commençait. Ils rendèrent des rapports, mettaient au point des plans d'action, se partageaient des tâches. Ils restaient jusque tard dans la nuit à discuter de ce que chacun devait faire, puis ils quittèrent la maison par petits groupes. Les réunions devinrent périodiques et le nombre des participants plus en plus important. Ma mère en était très fâchée, elle supportait mal cette intrusion dans notre maison. Mais elle ne pouvait rien faire. Vu que mes sœurs occupèrent la cuisine pour préparer tout, ce dont les invités avaient besoin, elle s'enfermait dans sa chambre. Quant à moi, mon beau-frère me confiait des missions. Il disait qu'Allah me récompenserait au paradis, si je les remplissais bien. Il me demanda au début de jouer au ballon dehors avec mon frère, et de surveiller s'il n'y avait pas de gens suspects. Parfois, il me faisait monter sur le toit, observer les alentours, et lui dire ensuite ce que j'avais vu. Petit à petit, il me demanda de porter des messages à certaines personnes. Il me donnait leur adresse et m'indiquait le chemin. Toujours, en cas de doute, je devais manger le papier qu'il me donnait pour ne laisser aucune trace. Je devais parfois l'accompagner à la mosquée ou chez certaines personnes. Par exemple, un jour,
Il m'emmena avec lui à Tunis, à la Médina, et me montra une maison. Tu vois cette maison? Tu comptes jusqu'à la 10e maison, tu frappes à la porte et tu demandes le cheikh Abdel Fattah. Dès qu'il te dira « C'est bien moi Abdel Fattah », tu lui diras que je lui passe le bonjour et tu lui donneras ce papier. Pas de problème. Il s'éloigna et je fis ce qu'il m'avait demandé. Arrivé à la 10e porte, je frappai. Une jeune femme non voilée m'ouvrit. Je fus surpris et crus que je m'étais trompé de maison. Je faillis partir, mais la jeune femme me retint avec un sourire. « Tu cherches quelqu'un? Je veux voir le cheikh Abdel Fattah. » Dès que j'eus prononcé ce nom, un homme s'encadra dans la porte. « C'est bien moi. Entre mon fils, tu es dans la bonne maison. Je suis là de la part de Salah Karkar qui vous passe le bonjour. » Je lui donnai le papier, qu'il lut et qu'il déchira aussitôt après. « Entre donc boire quelque chose, me dit-il en souriant. Je n'osais accepter. Je le remerciai poliment et retournai auprès de mon beau-frère. Je n'avais que 12 ans lorsque je commençais à accomplir ces missions. Franchement, à ce moment-là, je commençais à croire vraiment ce que disaient ma deuxième sœur et son mari. On peut dire que j'étais engagé quotidiennement dans la cause islamiste. Samira ou son mari me demandaient des informations sur les élèves et leurs parents. Ma sœur m'avait dit « Quand un instituteur voudra convoquer tes parents, tu ne le diras pas à maman, tu me le diras à moi. » Ainsi, elle assistait à la place de ma mère aux réunions de parents d'élèves, de façon à se lier d'amitié avec les mères des élèves qu'elle essayait d'amener à travailler à la cause de l'islam. Notre maison était devenue un vrai repère d'islamistes. Le seul maître en était Salah Karkar. Quand il y avait une grande réunion à la maison, je comptais le nombre de chaussures devant la porte du grand salon afin de savoir pour combien de personnes il fallait préparer le dîner. Il venait jusqu'à 100 personnes. Les réunions revenaient en moyenne 3 fois par semaine, au point que notre maison était surnommée la maison d'Al-Arkam ibn Abi Al-Arkam, en référence à celle où Mohamed et les premiers musulmans s'étaient réunis en secret pendant 3 ans avant de rendre l'islam public. Pourquoi l'islam avait-il été tenu secret durant tout ce temps? Ce point n'était pas clair dans mon esprit. Aujourd'hui, je ne me pose plus la question. D'après mon expérience, les mouvements qui avancent masqués pendant une période sont ou bien terroristes, ou bien sectaires ou mafieux. Ce point, et bien d'autres, montrent que l'islam est une idéologie politique sectaire avant d'être une religion. Son but premier est le pouvoir, même si elle met en avant la foi. Il suffit d'étudier l'islam et son histoire pour comprendre qu'il ne fait qu'un avec l'islamisme. Même tactique, même stratégie. Mon beau-frère, comme les islamistes en général, utilisait les mêmes méthodes que Mohamed pour propager l'islamisme. Mon grand frère étudiait à l'école militaire. Nous le voyons à présent rarement. Après les noces de ma 3e puis de ma 4e sœur en avril et en juillet 1978, nous ne nous retrouvâmes plus que 4 enfants à la maison. Mes 2 petits frères, moi et ma 5e et dernière sœur Samia, mon aîné de 2 ans, qui allait avoir 16 ans. Samira annonça un jour qu'ils avaient trouvé pour celle-ci un bon mari musulman, pilote de chasse dans l'armée. Il s'agissait de Saïd Ferjani, le futur homme de l'ombre des Nada. Heureusement, cette tentative échoua car Samia était encore très jeune. En juin 1978, ma moyenne très médiocre malgré les cours du soir que me donnait ma 2e sœur ne me permit pas de passer en classe supérieure. Je devais redoubler ma dernière année de classe primaire. C'était normal que je redouble, car j'avais tout le temps d'émission. Je n'avais pas la tête aux études, étant occupé à faire des courses pour ma sœur et mon beau-frère. La maison était leur rendez-vous privilégié, à eux et à leurs amis islamistes. La véranda était transformée en une salle de réunion politico-religieuse fiévreuse où planait la haine de l'Occident. Mes 2 sœurs qui venaient de se marier avaient décidé d'arrêter leurs études et de rester chez elles. Ma mère n'en pouvait plus. Elle avait déjà à plusieurs reprises quitté le domicile conjugal. Constatant que la situation empirait, que son autorité n'était plus respectée et que tout ce qu'elle avait fait pour éduquer et émanciper ses filles était tombé à l'eau, elle décida de partir une fois pour toutes. Déchirée, elle me serra fort dans ses bras en sanglotant. « Écoute-moi bien, mon fils, n'abandonne pas tes études, persévère, et le ciel te rendra grâce. » Je venais d'avoir 12 ans. Je tentais en vain de sécher ses larmes. Je ne l'avais jamais vue pleurer de cette façon. Une fois réfugiée dans sa famille, elle fit savoir à mon père qu'elle demandait le divorce, mais il refusa. Elle resta plus d'1 mois loin de chez nous. À l'approche de la rentrée scolaire 1978 et 1979, pourtant, elle revint au domicile familial, soucieuse de protéger l'avenir de la nichée qui lui restait. Mais son retour dura le temps d'un éclair.
tant la maison était tombée sous le joug de Salah Karkar et de Samira. Notre demeure était devenue un centre de réunion et ressemblait à présent à une vaste foire. La véranda croulait sous les rangées de corps agenouillés. Le nombre de participants aux réunions islamistes organisées par mon beau-frère avoisinait à présent les 300 participants. Les gens allaient et venaient jour et nuit. On aurait dit le siège d'un parti politique. Elle trouvait le courage d'ironiser. « Ce ne sont pas des musulmans, disait-elle, ce sont des mousrimines. » Ce qui voulait dire des zombies, des gens sans queue ni tête. Ma pauvre mère. Chassée de chez elle, revenant tant elle se sentait coupable, repartant désarmée, ballottée entre des montagnes d'abattements et de remords. Elle était devenue une sorte de morte vivante dans la maison. Elle n'arrivait pas à nous laisser seuls, reprenant toujours l'espoir de nous sauver de ces sangsues qui saignaient notre famille. Pour elle, sauver même un seul d'entre nous aurait valu le coup. Elle ne baissait pas les bras. Elle disait ce qu'elle pensait chaque fois qu'elle en avait l'occasion, affrontant ma sœur encore et encore. Je me rappelle qu'elle la raillait sur son voile islamique. Celle-ci lui répondait que son propre sefsari n'avait rien à voir avec le véritable islam du temps de Mohammed. « Pourquoi ?» rétorquait ma mère. « Étais-tu avec lui pour voir comment les femmes s'habillèrent de son temps ? Cet habit que je porte est décrit dans les livres d'histoire. Toi, tu ne peux pas le savoir puisque tu ne lis même pas l'arabe. Ah bon ? Moi, cet habit que je porte, je l'ai hérité de ma mère, et toutes les Tunisiennes l'ont hérité de leur mère. Je le garde par tradition, même si Bourguiba a demandé aux femmes de l'enlever. Ne parle pas de Bourguiba, cet ennemi d'Allah et de l'islam. Ce type ne devrait pas gouverner un pays musulman. C'est un kéfir, infidèle, incroyant, un mourtad, apostate, un traître. Il doit mourir pour tout ce qu'il a fait de mal à la Tunisie. » Sachant que la discussion n'en finirait pas si ma sœur commençait à s'énerver, ma mère haussait les épaules et reprenait son occupation en se lamentant à mi-voix. « Ma pauvre fille, elle dit n'importe quoi. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Elle ne fait que répéter ce qu'on lui dit. La pauvre, elle a perdu l'esprit au point de répéter comme un perroquet des mots qu'on lui a mis dans sa tête. » Ma sœur, levant les yeux au ciel, passait dans une autre pièce, la laissant parler toute seule. La haine de Salah Karkar pour Bourguiba était sans limite. À chaque réunion, il le dénigrait et l'insultait dès qu'il en avait l'occasion, le traitant d'apostat, de traître, de juif sioniste, etc. La mentalité tunisienne est par principe favorable aux soutiens étrangers. Mais selon lui, on ne devait traiter qu'avec les pays arabo-musulmans. Toute autre alliance était une trahison. La politique de Bourguiba. Certes, Habib Bourguiba était ébloui par l'Occident, vu son éducation francophone. Avocat formé dans les années 1920, il milita à son retour en Tunisie dans le milieu nationaliste constitué de 3 groupes. Les islamistes guidés par les Tchèques de Zitouna et les imams. Les pro-arabes guidés par les nationalistes arabes orientaux. La gauche guidée par la syndic des travailleurs. Tous ces groupes militaient pour l'indépendance militaire et surtout culturelle de la Tunisie, alors que le bey et son entourage, les francophones, les riches et les intellectuels, étaient pour le protectorat français et, en 1934, à 31 ans, Bourguiba créa le Néo-Destour. Ce mouvement pour l'indépendance militaire de la Tunisie considérait cependant la France comme l'exemple à suivre. En tant qu'allié de l'Occident, la Tunisie ferait partie des pays développés. Pour cela, il fallait ménager les intérêts français et présenter la Tunisie indépendante comme une alliée sûre de l'Europe. Mais il fallait aussi adapter ses valeurs à la société tunisienne et prendre en compte la composition du peuple tunisien, ce qui ne pouvait se faire qu'avec une force militaire territoriale. Le nationalisme bourguibien apportait du nouveau. L'idée d'une indépendance militaire sans fracture économique et culturelle réunit les possédants et les intellectuels, et même les modernistes et les nationalistes. Bourguiba convainquit la classe politique française de son projet, arracha l'indépendance de la Tunisie le 20 mars 1956 et devint le maître du peuple tunisien tout entier, une unité que la France n'avait pu obtenir depuis 1981 sous son protectorat. Selon Bourguiba, ce qui empêchait la Tunisie d'arriver au stade des pays dits civilisés, c'était son islam archaïque. Il fallait réduire l'importance des écoles coraniques et œuvrer pour une éducation à l'occidentale. Dès l'indépendance, l'accent fut mis sur le développement du système éducatif. Le budget alloué à l'éducation nationale ne cessa de croître pour atteindre 32% en 1976. L'école devint publique, gratuite et obligatoire, y compris pour les filles. Au temps du protectorat français, l'enseignement, d'un niveau égal à celui de la France, n'était accessible qu'aux couches citadines supérieures.
Bourguiba l'étendit à tout le territoire, prenant en compte la composante rurale de la population. De plus, il intégra au système éducatif national l'enseignement de l'islam, le modernisant et réduisant l'influence des écoles coraniques. La constitution moderne qu'il institua abolit la confusion entre loi islamique et civile. Il mit fin à l'influence des religieux sur la magistrature en instaurant des cours de droit civil. En 1958, l'enseignement arabe de l'université Zitouna fut unifié au système éducatif bilingue. Il interdit la polygamie et appela à l'égalité entre l'homme et la femme. Il déconseilla aux femmes l'usage du sefsari et l'interdit dans l'administration publique. Les femmes devinrent électrices et éligibles dès 1957, du jamais vu dans le monde musulman, sauf en Turquie. Ces avancées, les Tunisiennes en tirent jusqu'à aujourd'hui une grande fierté. Enfin, s'insurgeant contre les mentalités rétrogrades, comportements archaïques et tares hérités du passé, responsable de la misère, il s'attaqua à l'un des points les plus sensibles de l'observance religieuse en terre d'islam. Le jeûne du Ramadan. Le 5 février 1960, à 3 semaines du mois sacré, dans un discours destiné au cadre du Néo-Destour, le parti unique de l'époque, il invoqua devant ses auditeurs sidérés le droit d'interpréter le Coran, rappelant que le prophète avait mangé à Ramadan pour combattre l'adversaire. Moi aussi, je vous dis de ne pas observer le jeûne pour pouvoir affronter votre ennemi, qui est la misère, le dénuement, l'humiliation, la décadence et le sous-développement. Au moment où nous faisons l'impossible pour augmenter la production, comment se résigner à la voir s'effondrer pendant tout un mois pour tomber à une valeur voisine de zéro? Que vous soyez militaire, fonctionnaires ou étudiants, j'exige que vous ne manquiez pas à votre devoir. Les horaires administratifs et scolaires ne seront donc plus aménagés en fonction du Ramadan. Je ne fais qu'interpréter le message du Coran. Je déclare que telle est mon opinion personnelle. Si vous n'êtes pas convaincu, libre à vous de ne pas l'adopter. Bourguiba revendiquait sa propre interprétation de l'islam influencée par des auteurs croyants favorables à l'évolution. Pour lui, Mohammed avait prêché pour des tribus qui s'entretuaient. Tout ce que l'on devait emprunter à ce temps-là, c'était le combat contre l'ignorance et la bêtise. Malgré les manifestations en faveur du jeûne du Ramadan qui éclatèrent, le 17 janvier 1961, notamment à Kairouan, où elles dégénérèrent en affrontements sanglants, il enjoignit en février 1961 ses concitoyens d'abandonner ce jeûne pour combattre le sous-développement. Et en mars 1964, en plein carême, il enfonça le clou en buvant ostensiblement à la télévision un verre de jus d'orange en pleine journée. Depuis, aucun autre chef d'État musulman n'a eu un tel culot pour bousculer les traditions. Cette politique fit évoluer les Tunisiens. Ma mère considérait Bourguiba comme le père de la Tunisie moderne. Mais cette politique ulcérait les conservateurs, les islamistes et les pro-arabes. Les Tchèques de Zitouna surtout voyaient s'affaiblir leur domination religieuse sur les masses. Pour eux, Bourguiba était un ennemi d'Allah. Il vendait le pays à l'Occident. Il allait détruire l'identité arabo-musulmane, la racine de notre peuple. Ils oubliaient que l'histoire de la Tunisie ne se limite pas à la période arabo-musulmane, et que cette dernière période a coupé au contraire la Tunisie de ses origines amazighes et de son histoire multiculturelle en lui imposant la culture et la religion arabe. Contrarié par la montée du nationalisme arabe venant d'Égypte, Bourguiba gagna ce combat en détruisant en Tunisie le courant de Salah Ben Youssef, qui noyautait l'arabisme au niveau de chaque pays. Avant l'union de monde arabe, il voulait le progrès. Pour lui, le combat était culturel et économique. Après l'éducation et le progrès économique, la démocratie était la troisième étape qu'il réservait à son peuple. Pour cela, on peut concéder qu'il fut pour la Tunisie un père sévère, autrement dit un bon dictateur qui la dirigea selon un seul objectif, en faire un pays souverain dans la limite de son territoire et de ses frontières. Avant l'occupation française, la Tunisie, bien qu'appartenant à l'Empire ottoman, était déjà relativement indépendante. Le ministre Khaireddin Pacha avait fait des changements radicaux dans le système éducatif, pour l'ouverture du pays à l'Occident et en faveur des marchés occidentaux. Cela aboutit au protectorat français. La France influait beaucoup sur la mentalité tunisienne. Elle ne pouvait pas l'européaniser en profondeur, vu l'opposition farouche des islamistes et les oulémas du Zitouna. Mais l'introduction des sciences exactes au sein de l'université permit la montée de quelques intellectuels. Mohamed Tahar Ibn Achour, Tahar Haddad et d'autres cherchèrent une voie d'équilibre dans la double obligation d'évoluer et de conserver l'identité culturelle. Les Tunisiens eux-mêmes adoptèrent volontiers certains aspects, la culture européenne,
même si les islamistes attribuèrent cela uniquement à Bourguiba. Ce qu'accomplit ce dernier pour la libération de l'emprise religieuse, l'égalité des sexes et l'éducation, nul ne peut le nier. Le modèle occidental apporta beaucoup concrètement sur le plan social et intellectuel. Le seul autre président dans le monde arabe musulman qui eut cette audace fut Atatürk. Ce qu'ils accomplirent en leur temps serait impossible aujourd'hui car la situation a changé à l'extérieur comme à l'intérieur de nos pays, mais c'était alors la meilleure chose à faire. Aujourd'hui, la Tunisie et la Turquie sont une exception dans le monde musulman. On peut critiquer leur politique, mais ce sont les pays les plus évolués par leur tolérance, leur ouverture d'esprit et leur niveau d'éducation. La Tunisie est plus évoluée socialement, la Turquie politiquement. La société turque a peu changé mais dispose d'institutions gouvernementales solides. En revanche, la mentalité des Tunisiens est plus évoluée, mais leur gouvernement et leur classe politique sont aussi précaires que dans les autres pays musulmans. Ces deux nations qui ont suivi le modèle occidental pour échapper à l'archaïsme montrent par là leur caractère propre. Vu son âge, Bourguiba ne vit pas le progrès économique se concrétiser. La Tunisie passa à cette étape après l'arrivée de Ben Ali. Sous le mandat de celui-ci, la société tunisienne se décomposa. Il bousilla le secteur éducatif en l'arabisant. On vit la censure s'installer et l'économie stagner sous le joug mafieux de ses proches. La corruption au niveau étatique, la dégradation de l'éducation, l'injustice sociale et l'état militaire détruisirent les avancées obtenues. Les principes démocratiques étant difficilement compatibles avec la pauvreté et l'ignorance, cela conduisit à l'abandon du projet démocratique avec les élections de Ben Ali à 98% en 2009. L'annonce d'un nouveau mandat en 2014 conduisit au soulèvement qui chassa la famille Ben Ali. La situation déplorable laissée par eux après leur fuite permit aux islamistes d'arriver au pouvoir et de détruire le peu qu'il restait de la Tunisie moderne. La question est de savoir si le peuple tunisien était alors prêt à vivre dans la liberté. Personnellement, je ne le crois pas. Pas tant que la religion passe avant le reste. Le désarroi actuel du peuple tunisien me rappelle le naufrage de ma famille, malgré tout ce que ma mère a fait pour que ses enfants accèdent à l'indépendance. Quand l'islamisme est aux commandes, il faut s'attendre au pire, quelle que soit l'éthique affichée. Mohamed, à ses débuts, était pour la différence et le droit de chacun. Mais une fois au pouvoir, il s'est transformé en monstre. Comment croire que les islamistes fassent mieux, même s'ils se réclament de la tolérance et de l'ouverture ? La révolution islamique iranienne. À la fin de l'année 1978, ma moyenne du premier trimestre était au plus bas, bien que je redouble mon année scolaire. Mais ça ne dérangeait plus personne. Mes activités islamiques s'étaient intensifiées au point que je me fichais complètement de mes études. Mon but était de plaire à Allah. Entrer au paradis après ma mort était la seule victoire que j'attendais. Ma mère quittait la maison à chaque dispute, on se retrouvait seul, et je devais alors m'occuper de tout. J'étais à bout de nerfs. Pendant les vacances d'hiver, je fuguais. Une nuit, je partis en direction de la côte avec un bâton et un baluchon comme j'avais souvent rêvé de le faire. J'arrivais au port de la Goulette, face à la mer. La lumière des étoiles se reflétait sur les vagues. Je passais la nuit à imaginer des rives lointaines. Lorsque je revins au matin, tête basse et affamé, mon père me sauta dessus. Il ne prit même pas la peine de me raisonner. Directement, dès qu'il me vit, il m'accrocha comme un mouton et commença à me frapper sur le dessous des pieds. Il voulait savoir où j'étais parti. Bien sûr, je refusais de le lui dire. Pendant qu'il me frappait, je me raccrochais à la pensée de Bilal ibn Rabah, le compagnon de Mohamed, quand on le torturait pour qu'il abandonne l'islam. Il résistait en répétant « Allah est unique, Allah est unique ». Je faisais comme lui, je répétais dans ma tête « Allah est unique, Allah est unique ». Mon père était assis sur une chaise et fumait sa chicha. Il continua comme ça des heures avant que ma mère ne vienne me délivrer de lui. Comme je n'avais pas pleuré, elle ignorait qu'il était en train de me frapper. Après cela, je ne pus pas tenir sur mes pieds pendant une semaine. Ma haine à l'égard de mon père monta encore d'un cran. Au début de l'année 1979, Salah Karkar nous fit un cadeau, une télévision en couleur. Mes frères et moi fûmes très contents de ce cadeau. Je regardais pour la première fois la télé en couleur. Avant, on avait une télé noire et blanc. Depuis l'infiltration islamiste, les chaînes italiennes nous étaient interdites. Quand mon grand frère rentrait, il les regardait en cachette, et parfois nous aussi. Avec la couleur, ce serait 1000 fois mieux. J'appréciais ce geste de mon beau-frère, mais je compris très vite pourquoi il l'avait fait.
C'était pour venir tous les soirs avec ses amis suivre les informations sur la révolution islamiste en Iran. C'est ainsi que, quand le Shah d'Iran quitta le pays début 1979, on était tous dans le grand salon à crier Allah est grand avec des dizaines d'autres islamistes. La révolution islamique iranienne venait de triompher, mettant les rênes du pays entre les mains de Khomeini. Dès lors, la clameur de l'intégrisme gronda un peu partout en Afrique du Nord. Salah Karkar, qui était allé à Téhéran lors de ses études d'économie, avait vu sur place les prémices de cette révolution. Il était très ému et suivait minute par minute tout ce qu'il se passait. Pour lui, c'était l'exemple à suivre en Tunisie. Ce climat d'insurrection, ajouté au prosélytisme de mon beau-frère et aux conflits familiaux, accentua les troubles psychologiques dans lesquels je me débattais. Ce faisceau d'événements s'imprimait dans mon inconscient, faisant de moi la proie de toutes les contradictions, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. J'avais fini par saisir l'ambition de mon Salah Karkar, fomenter un soulèvement populaire contre le gouvernement de Bourguiba. Depuis le début de l'année 1978, son activité islamiste s'intensifiait et devenait de plus en plus officielle. Il faisait partie des dirigeants du MTI, le mouvement politique qui prêchait le retour à l'islam orthodoxe en Tunisie. À la fin des années 70, les autorités tunisiennes fermèrent les yeux sur leurs activités parce qu'elles contrairent la montée communiste dans les universités. En effet, les communistes représentaient pour les islamistes l'engeance la plus dangereuse puisqu'ils disent haut et fort qu'ils sont athées, pire encore que Bourguiba, qu'il était mais qui n'osait pas le dire publiquement, selon mon beau-frère. Je connaissais à présent la détermination de ce dernier. Mais d'où provenait cette insistance démesurée à appliquer l'islam arabe en Tunisie? Pour le comprendre, il faut remonter aux origines du MTI, l'association pour la sauvegarde du Coran fondée en 1969 par 3 hommes. Rached Ghannouchi, un professeur de philosophie, dirigeait la revue Al-Ma'arifa et prenait la parole dans les mosquées. Ses prêches étaient de plus en plus suivis par les jeunes. Abdel Fattah Mourou, étudiant en théologie et en droit à l'université de Tunis, animait de cercles de réflexion, ainsi que Mida Ennefer, docteur de l'université Zitouna de Tunis et de la Sorbonne à Paris. C'est à eux 3 que l'on doit l'apparition du mouvement islamiste, inspiré du mouvement égyptien des frères musulmans pour contrer l'occidentalisation de la Tunisie. Au début, l'État tunisien toléra ces activités, qui se limitaient à l'incitation au bon comportement et à l'enseignement islamique. Quand ils surgirent en 1970 dans les universités très politisées, il y eut de nombreux débats et affrontements avec les partis politiques de gauche. Le MTI faisait une large place aux débats théoriques et politiques. Il commença à élaborer une ligne politique islamique. Prenant conscience que cette politisation, le gouvernement l'encouragea à contrer les partis de gauche, et surtout les communistes qui contrôlaient l'université. Ce feu vert gouvernemental permit au mouvement de grandir. Le MTI devint en quelques années le grand rival politique des partis de gauche, à cette époque où ceux-ci occupaient l'essentiel de l'espace politico-culturel. Vers 1974, il était devenu très présent dans les universités et la société tunisienne. Les femmes membres voilées se multipliaient. Leur voile bien spécifique, celui que portait ma sœur, clamait leur appartenance. C'était une sorte d'oriflamme. Les hommes aussi affichaient un style bien particulier, mon beau-frère le tout premier. Salah Karkar, né en 1948 à Bouder dans le Sahel, était issu d'une famille de paysans. Le Sahel tunisien a longtemps vécu dans la pauvreté. Le manque de considération de la part de l'État, vieux de plusieurs siècles, a forgé dans l'esprit des Sahéliens un esprit de revanche et même une fascination pour le pouvoir. Bourguiba est originaire du Sahel, de même que la majorité de ses ministres et des responsables politiques qui le suivirent. C'est un fait remarquable que la plupart des postes clés dans l'administration sont tenus par des Sahéliens. Les Tunisois, plus dilettantes, ont rarement accès à ces sphères. Mon futur beau-frère, un élève brillant, intégra l'université pour conquérir sa part de gloire et de pouvoir. À son arrivée, il s'agrégea aux islamistes qui exprimaient sa ligne de pensée. C'était une forte personnalité. Il devint l'un des dirigeants du MTI. Persévérant et inflexible, il fut considéré plus tard comme son homme de fer. C'est alors que où il préparait sa maîtrise d'économie qu'il fit la connaissance de ma sœur et qu'il l'entraîna dans le mouvement. En 1975, le mouvement n'était pas encore officiel devant la loi. En effet, la constitution tunisienne ne permettait pas très clairement le pluralisme politique avant les années 1980. Mais le MTI actionnait tous les leviers dans les mosquées, les universités, la société.
Il s'infiltrait avec décision dans les familles du pays. On a vu comment dans la nôtre, pas uniquement dans les grandes villes, mais aussi dans les localités de l'intérieur oubliées par la politique de Bourguiba. Après la révolution islamique iranienne, le gouvernement prenant enfin au sérieux le danger potentiel du MTI qui dépassait largement les partis de gauche et menaçait les acquis bourguibistes, la police se mit à rassembler des informations sur ses membres. Le lycée El Ghazali. À présent, ma sœur et son mari ne venaient plus autant. La famille leur étant désormais acquise, ils propagèrent la parole islamique ailleurs, à part lors des réunions islamistes. Le nombre toujours plus important de participants les obligeait à se rabattre sur notre maison où la place ne manquait pas, dedans comme dehors. La maison ressemblait alors à la Mecque tellement il y a de gens, uniquement des hommes. Les femmes n'étaient là que pour aider mes sœurs à la cuisine. Et, bien sûr, mes frères et moi assurions le service entre la cuisine et la quantité d'hommes assis par terre partout dans la maison, la véranda et le jardin. Vers le mois d'avril 1979, ma mère craqua. Elle quitta la maison de nouveau, cette fois pour une longue période, et mon père me chargea de pourvoir aux tâches quotidiennes. Tu n'as aucun avenir puisque tu ne vas pas passer en secondaire. Alors, occupe-toi du ménage et de tes frères. Au moins, tu serviras à quelque chose. Désormais, en plus d'étudier l'islam le soir à la mosquée ou chez ma sœur, j'assurais le ménage, les courses, la préparation des repas, et je m'occupais de mes cadets. L'école devint le dernier de mes soucis. Pour moi, les études, c'était fini à jamais. Je pris la place de ma mère à la maison et m'occupais du jardin, où je cultivais des légumes et m'occupais des animaux. À la fin de l'année scolaire 1979, j'ai refusé de redoubler en classe de 6e année primaire, et déclaré que mon vœu le plus cher était désormais de cultiver la terre. Je m'occuperais des bêtes et des humbles. Mon beau-frère, voyant l'opportunité de me placer une fois pour toutes sous son autorité, me proposa d'exploiter des terrains agricoles qui lui appartenaient, et ce projet fut aisément entériné par mon père. Mais ma joie s'éteignit lorsque je me rendis compte que ce projet d'avenir était la risée de toute la famille. Cela me choqua profondément et me fit renoncer à mon dessein. Cette nouvelle blessure s'ajouta aux précédentes. Ma sœur me proposa alors de m'inscrire à un cours de rattrapage d'1 mois débouchant sur un examen d'entrée à une école privée. Mon père n'était pas contre, d'autant plus que mon beau-frère proposait de payer ma scolarité si je réussissais, car l'école était dirigée par des islamistes et dépendait du MTI. Cet établissement accueillait les jeunes en échec scolaire dans le but de former les guerriers de demain. L'été 1979, je travaillais donc d'arrache-pied pour me mettre à niveau. Je repris confiance, car toutes les questions de l'examen étaient en relation avec l'islam, et des mois et des lois de cours islamiques m'avaient donné des bases sur l'islam et son histoire. Finalement, la direction du lycée El Ghazali m'accepta en première année secondaire. Je ne fus pas peu fier, mais je soupçonne tout de même que mon passage en classe supérieure avait été rendu possible par l'intervention de mon beau-frère. Désormais, les dés étaient pipés. En septembre 1979, je rentrai en première année secondaire au lycée privé qui se trouve à la Médina, non loin de la maison de ma grand-mère, dans la rue de Sidi Abdel Salem, comme si le destin avait voulu que je retourne là-bas après toutes ces années. Je prenais le bus le matin. Le midi, j'allais manger chez ma tante qui habitait la maison de ma grande-mère, et là je retrouvais ma mère, qui restait chez sa sœur quand elle n'était pas à l'Ariana. Le soir, je rentrais à la maison. Ce changement me permit de mûrir un peu. Le lycée El Ghazali ressemblait à une école coranique moderne. Les professeurs étaient tous des islamistes et en majorité des hommes, à part 2 ou 3 femmes voilées. Les élèves étaient aussi en majorité des garçons. Il y a aussi quelques filles, voilées ou pas. Mais au bout de quelque temps, elles se voilaient toutes. Les cours tournaient tous autour de l'islam. Bien sûr les cours sur le Coran et l'éducation musulmane, mais aussi le français et l'arabe. Même en mathématiques, on nous parlait essentiellement des mathématiciens musulmans anciens. Et de même pour les sciences physiques. Ce n'était pas trop difficile pour moi, vu les bases que j'avais déjà sur l'islam. Aux heures de prière, on se ressemblait derrière le professeur. Certains ne faisaient pas la prière, mais avec le temps, ils se mettaient à la faire aussi. En résumé, le lycée était un lieu de recrutement. Il acceptait tout le monde, mais son vrai but était de recruter de futurs islamistes. Un matin de février, je me réveillais comme d'habitude pour aller au lycée. Ce jour-là, j'étais un peu en retard. En arrivant à l'arrêt de bus, il y avait beaucoup de monde. Le premier bus qui arriva était bondé, les gens se basculèrent pour monter. J'ai pu m'accrocher au bus, comme d'autres avec moi. On a été obligé de se tasser pour que la porte ferme. À l'arrêt suivant, la porte s'est bloquée.
Elle n'a pas pu s'ouvrir. J'étais collé à la porte quand elle s'est soudain débloquée. J'ai eu le bras droit écrasé. Je me suis évanoui et je ne me rappelle pas la suite. J'ai repris connaissance dans l'ambulance. Un infirmier fouillait dans mes affaires pour prévenir mes parents. Je leur ai dit de prévenir ma mère. Celle-ci nous a rejoints à l'hôpital, paniqués. On est arrivé en 10 minutes, mais on est resté plus de 8 heures avant que le docteur puisse m'examiner, malgré l'urgence. Après avoir vu mon bras, il a ordonné qu'on me mette un plâtre. 2 mois plus tard, quand on m'a enlevé le plâtre, ma main droite ne s'ouvrait plus, et je ne pouvais plus la bouger. Le médecin a dit qu'on n'aurait pas dû me plâtrer car le bras avait des fractures multiples. Pour réparer le tout, il fallait une opération qui coûtait très cher et qui était difficile à faire en Tunisie. J'ai donc gardé ma main dans cet état. Heureusement, au bout de quelques mois, je pus remuer les doigts et tenir un stylo pour écrire, avec des difficultés. À la fin de l'année scolaire 1980, je passais en classe de 2e année secondaire avec une bonne moyenne, même si ce n'était pas le niveau de l'école publique. Cette réussite me rendit confiance. Cet été-là, malgré la tension familiale habituelle, j'étais plein d'espoir. Mon objectif était d'étudier pour servir la cause islamiste. Ma mère nous rendait à présent rarement visite, mais je la voyais chez sa sœur, à la Médina. J'étais le seul des enfants à garder un bon contact avec elle. Quand elle apprit que je passais dans la classe supérieure, elle me serra fort contre elle comme si j'étais son dernier espoir. Elle m'informa alors qu'elle allait divorcer de mon père, parce qu'elle ne supportait plus l'ambiance à la maison de l'Ariana, et qu'elle avait besoin d'un domicile à elle. Voyage vers l'inconnu. Depuis que j'avais recouvré ma conscience, j'avais commencé à trouver goût à la vie, à apprécier le monde et tout ce qui m'entourait. Ma curiosité s'était développée. L'aventure, le risque, l'inconnu, le mystère même m'attiraient. Je voulais tout connaître. Seulement, l'imposition de l'islamisme au sein de ma famille, au cœur de mon noyau social, m'empêchait de me poser des questions librement. Ma sœur Samira n'arrêtait pas de me répéter que l'islam interdit les questions qui mènent au doute de la véracité de l'islam, ainsi que les rêves et l'imagination. À cet âge où j'en aurais eu tant besoin, cette privation m'avait poussé à me créer un monde intérieur indécelable et à me renfermer sur moi-même. Mais à présent, l'objectif prioritaire de ma mère était que j'échappe à l'islamisme ambiant. Aussi échafaudait-elle 1000 projets pour m'en tirer. Une idée s'imposa enfin dans son esprit, aussi claire que de l'eau de roche. Mon bras cassé dans le bus avait été mal soigné. Il était urgent de m'envoyer à Paris me faire examiner par un spécialiste. En partant de cette évidence, elle ourdit un plan qui me donna l'espoir d'entreprendre une nouvelle vie et de nouvelles aventures en toute liberté. Cette fois encore, la douleur fut le moteur de mon destin. Le plan de ma mère. Mon oncle Larbi, le frère de ma mère, vivait depuis plusieurs années dans la banlieue parisienne, à Argenteuil. Il revenait régulièrement au pays pour les vacances. De caractère dur, n'hésitant pas à hausser la voix pour manifester son autorité, c'était aussi un homme serviable, et il m'aimait bien parce qu'il trouvait que je lui ressemblais. Sa femme aussi m'aimait bien. En juin 1980, ils m'invitèrent à passer quelques jours sous leur toit, non loin de chez nous, avec leurs enfants qui avaient presque mon âge. Mon père ne s'y opposa pas, après avoir toutefois demandé leur avis à ma deuxième sœur et à son mari, très occupés par leurs activités islamistes. C'était pour moi une échappatoire inespérée. Je préparais mes affaires en vitesse et mon oncle passa me prendre avec sa voiture. Ces jours-là nourrirent ma joie. Je voyais d'autres visages, je respirais, j'oubliais un peu la triste vie de la maison de l'Ariana. Et surtout, à travers les récits de mon oncle sur la vie en France, je me mis à rêver du continent européen. Mon oncle avait 7 filles et un seul garçon. Ces filles, pour la plupart plus âgées que moi, étaient très modernes et parlaient mieux le français que l'arabe. Bien sûr, à 14 ans, j'étais un peu bloqué avec mes cousines. Je faisais mes prières tous les jours à l'heure, je lisais le Coran, et j'évitais de les regarder ou de bavarder avec elles. Je restais tout le temps collé à mon oncle. Celui-ci n'était pas un islamiste mais un musulman traditionnel, comme ma mère. D'ailleurs, comme elle, il détestait les islamistes, mais il me faisait confiance pour évoluer avec le temps. J'étais donc accueilli chez lui comme un de ses enfants, au point qu'il demanda à mon père que je reste avec lui et sa famille tout l'été, ce qui fut accepté. Pendant ce séjour, ma mère vint nous voir et s'enferma avec mon oncle pour discuter de mon avenir. Je compris alors que l'invitation de ce dernier n'était pas le fait du hasard. C'était elle qui avait tout organisé dès le début. La chose me choqua un peu, et aussi le fait qu'elle avait enlevé le sefsari traditionnel et s'habillait désormais de façon moderne.
Quand je la vis ainsi la première fois, je crus que ce n'était que dans la maison. Mais quand elle m'appela pour sortir avec elle, je vis qu'elle sortait sans le coiffer. « Maman, lui demandai-je, est-ce que tu ne portes plus ton sefsari ?» Elle répondit très vite, avec décision. « Non, je ne le porte plus. Désormais, je m'habille comme tout le monde. J'ai laissé le voile aux mousserimines. »« Ah, et pourquoi ?» Cette fois, elle regarda droit devant elle et mit du temps à répondre. « Ils m'ont fait détester l'islam avec leur intolérance, » marmonna-t-elle enfin. « Je ne veux plus en entendre parler. » Visiblement, elle était à bout. « Écoute, mon fils, » dit-elle brusquement. « Je veux te parler d'une chose importante, mais jusqu'à ce que tu me dises si tu es d'accord, ça doit rester entre nous. Personne ne doit savoir ce que je vais te dire, même pas ta sœur. »« Sans problème, mère. Ça fait plusieurs mois depuis que j'ai quitté la maison de l'Ariana que je suis en contact avec ton oncle par téléphone. Il m'a dit qu'il allait venir cet été en Tunisie, et je me suis mis d'accord avec lui pour que tu passes l'été chez lui. Regarde bien, mon fils. Je sais que tu as eu une bonne moyenne dans le lycée libre. Mais entre nous, je n'ai pas confiance ni en ce lycée ni en ces islamistes pour ton avenir. Donc, tu dois te sauver et quitter la Tunisie. Quitter la Tunisie. Mais vers où? Est-ce que tu es d'accord pour quitter la Tunisie ou pas? Moi, je n'ai rien contre. Mais est-ce que mon père et ma sœur vont l'accepter? Laisse-moi faire, j'ai un plan. Il suffit que tu sois d'accord, c'est tout ce que je veux savoir. Je suis d'accord, maman. Mais je partirai où? En France, avec ton oncle, pour soigner ton bras et en même temps continuer tes études. L'oncle Larbi repartait à Argenteuil dans quelques semaines. Il pourrait être un tuteur de confiance durant mon séjour en France. D'autre part, là-bas, je pourrais faire des études et apprendre un vrai métier. Devant tels arguments, mon père ne put que donner raison à ma mère. En toute logique, ma sœur et son mari, qui voyaient à présent en moi un futur guerrier de la révolution islamiste, s'opposèrent d'abord à mon départ. Ils tâchèrent de me dissuader, me décrivant l'Europe comme le royaume de l'inégalité, du racisme, de la décadence. Mais je leur répondais que ma foi était très forte et qu'aucune force ne pouvait me faire dévier de mon chemin vers Allah. Je parvins à convaincre ma sœur que ce séjour me permettrait, en même temps que de soigner mon bras, de propager l'islam depuis là-bas. Je le lui présentais comme une mission pour servir Allah Tout-Puissant, et elle en accepta l'augure. En réalité, mon attitude n'était qu'une ruse que ma mère m'avait soufflée pour convaincre ma sœur et son mari de relâcher leur pression morale sur moi. Au fond, je doutais de leur islam. J'avais vu ma sœur et son mari détruire notre famille et nous priver des plus beaux jours de notre enfance. J'avais vu ma mère souffrir. Mon beau-frère avait terni la réputation de notre famille. Notre entourage nous considérait comme des fanatiques religieux et anti-européens. D'ailleurs, notre famille se trouvait sous la surveillance des autorités, et notre réputation de pro-islamiste floue commençait à poser de sérieux problèmes. Je n'étais plus très convaincu qu'ils nous avaient rapprochés d'Allah. J'avais été en contact avec ma mère pendant toute cette année, et elle m'avait fait comprendre que l'islam qui veut s'imposer par la force et qui ne contient pas l'amour de la vie n'est pas le véritable islam. Mon doute sur la religion islamique date de cette année-là. Ma seule préoccupation était maintenant de rejoindre de nouveaux horizons. Quand l'heure de mon départ approcha, Samira peaufina ses recommandations. « Tu es encore bien jeune, mon frère. Il te faudra de longues années avant de savoir discerner tous les dangers qui se dresseront sur ta route. Reste sur tes gardes en permanence. C'est Allah qui a voulu ce voyage, afin de mettre ta foi à l'épreuve. N'oublie jamais que les Européens n'ont qu'une idée en tête, écarter les musulmans de leur religion pour mieux les dominer. Ta seule arme, c'est ta foi. Donc, n'arrête jamais la prière et demande à Allah pour qu'il te donne force et foi pour pouvoir affronter toute tentation qui pourrait t'égarer du vrai chemin. » La veille du grand jour, il y eut un dîner d'adieu confectionné par les mains expertes de ma mère. J'étais au comble de ma joie. Quel festin! Le plaisir de la nourriture se mariait aux innombrables images qui fourmillaient dans mon esprit. Le bateau, la traversée, le port de Marseille, la Provence, les paysages de la campagne, la route vers Paris, tout cet inconnu merveilleux que je pressentais comme un corps inconnu que l'on va étreindre. À ce repas, mon beau-frère fit triste mine. Je lui filais entre les doigts. Comment allait-il pouvoir me contrôler à distance? À la fin, il se pencha doucement vers moi. L'islam aura besoin de toi à l'avenir. C'est la volonté d'Allah que tu partes, alors suis bien tes études et prie sans relâche. Ce furent les derniers mots qu'il me dit avant de quitter la maison avec ma sœur. Ma mère, par la ruse, avait remporté une grande revanche sur eux. Imaginait-elle cependant combien de déceptions lui réservaient les prochaines années?
L'éducation qu'un adolescent a reçue de sa famille lui permet en principe de faire des choix corrects, de réfléchir avant de s'aventurer ou de prendre des risques. Un adolescent isolé, sans connaissance ni expérience, peut se tromper de chemin, et les dérives qu'il connaît peuvent bouleverser le reste de sa vie. Entre 1980 et 1983, j'allais expérimenter ce que vit tout immigrant nord-africain arrivant en France. La peur de l'Occident, les doutes envers ce nouveau peuple, puis la crise d'identité après le retour en Tunisie pour les vacances d'été, cette rentrée au pays natal qui empêche les enfants d'immigrer de s'intégrer à leur pays d'accueil, ravive périodiquement la déchirure entre Europe et Afrique et débouche sur une crise d'identité renouvelée dans le milieu nord-africain coutumier du racisme et de la haine. Enfin, mon séjour à Paris allait me permettre de découvrir le chiisme. Cela entraînerait ma fuite vers l'Iran pour étudier l'islam et mon immersion dans le réseau islamiste international, laissant derrière moi ce que j'avais bâti en France. La défiance de l'Occident. La nuit précédant mon départ, je ne pus trouver le sommeil. Du crépuscule jusqu'au lever de soleil du 12 septembre 1980, je restais accoudé à la fenêtre. Pour rien au monde, je n'aurais voulu rater la naissance de ce jour, et ma bouche sourit inlassablement jusqu'à l'aube. Je revis les yeux ouverts les 7 années écoulées depuis le jour où j'avais recouvré ma conscience, les beaux jours vécus avant l'infiltration de l'islamisme dans notre famille, et les années de cauchemars vécus à cause de l'islamisme. Mais tout cela allait changer, mes rêves de voyage allaient se réaliser. Dans quelques heures, je prendrais le bateau pour Marseille. Je partais vers d'autres horizons, de nouveaux espoirs et une toute nouvelle vie. Je restai plus de 2 heures dans le jardin à attendre mon oncle. Je m'assis sur la margelle du puits et me remémorais la scène que j'avais vécue là 7 ans auparavant, à l'arrivée à l'Ariana. Quand j'entendis la voiture de mon oncle s'arrêter devant la maison, avant de m'élancer, je dis mentalement adieu à tout ce qui m'avait entouré jusque-là. La maison, les murs de ma chambre, les parfums, les arbres, les animaux familiers, les visages de ma famille, tous mes souvenirs d'enfance. Je n'oublierai jamais ce moment. Mon oncle sortit de sa voiture et salua ma mère qui arrivait en courant de la cuisine. Elle m'embrassa très fort, les larmes aux yeux. Elle n'arrêtait pas de me dire de faire très attention à moi. « Allez, monte !» me lança mon oncle. Je m'assis à côté de lui. La voiture démarra en direction de la Goulette, vouant tout cela au passé, et la maison disparut au tournant de la rue. Je savais que, comme le veut la tradition, ma mère allait verser un seau d'eau devant la porte pour que je puisse revenir un jour. « Alors, mon neveu, tu es heureux ?» demanda mon oncle. « Comme tu ne peux même pas l'imaginer. Je te préviens, il faudra que tu m'obéisses. Sinon, ma colère sera terrible. » « Oui, mon oncle. Je sais que tu es un bon garçon. » Pendant que mon oncle récitait des passages du Coran, je restais silencieux, les yeux sur la route, me rappelant la fois où je l'avais faite à pied, de nuit et avec mon bâton de pèlerin lors de ma fugue pour rejoindre l'autre continent, là-bas, au-delà des flots. Quand nous arrivâmes au port de la Goulette, je tendis le cou pour revoir la jetée au bout de laquelle j'avais dû interrompre ma marche face à la mer, cette barrière infranchissable. Aujourd'hui, elle ne l'était plus. Le bateau sur lequel nous embarquions s'appelait le Liberté. En l'occurrence, on n'aurait pas pu rêver d'énomination plus symbolique. Pendant que nous nous éloignions de la côte, je restai un long moment sur le pont à regarder la bande de terre s'effacer dans le lointain. Quitter son pays et les siens, même pour la plus trépidante des aventures, ne va pas sans quelques déchirements. En m'arrachant à cette ambiance familiale singulière, j'étais conscient que c'était tout de même la mienne et que je ne la retrouverais nulle part ailleurs. Malgré l'infortune de mon enfance, j'éprouvais à présent une nostalgie amère. Certes, il y avait de l'autre côté de la Méditerranée une terre inconnue sur laquelle j'espérais renaître, mais qu'allais-je y trouver? N'y serais-je vraiment plus opprimé? Je restais sur mes gardes, les questions se bousculant dans mon esprit. Je songeais à tout ce que ma sœur et son époux m'avaient dit sur cet Occident, qui cherche à nous détruire et à effacer notre identité arabo-musulmane. Pourtant, je voyais bien que mon oncle avait gardé son identité tout en vivant en France depuis longtemps. Certes, il était musulman par tradition, et non par intégrisme comme la plupart, mais la France ne lui avait jamais imposé de quitter sa croyance. Je me dis toujours que ce qui m'a sauvé tout au long de ma vie, c'est mon esprit critique, malgré mon apparence naïve qui donne à penser que j'accorde facilement ma confiance et que je crois tout ce qu'on me dit. Car dans un deuxième temps, je réfléchis, j'examine la question sous tous les angles, et si je ne suis pas convaincu, je change de direction. Durant mon enfance,
J'étais fasciné par l'idée d'un Dieu tout-puissant qui possède tous les pouvoirs de ce monde, de qui nous venons et vers qui nous retournerons. Une croyance simple, apprise ou héritée de ma grand-mère et de ma mère. Je ne doutais pas de l'existence de cette force qui veille sur nous et qui nous guide dans la vie comme ses enfants. Je parlais tout naturellement à ce Dieu de miséricorde pour lui demander de m'aider et de me montrer le bon chemin. Je croyais à cette époque que le nom de ce Dieu était Allah, mais j'ai appris depuis que chaque croyance nomme son propre Dieu et que le nom d'Allah était spécifique aux Arabes avant d'être propagé par l'islam. Malgré les apparences que je donnais à ma sœur et qui lui laissaient croire que j'étais en train de la suivre, jamais je n'ai été convaincu de la valeur de l'islamisme que son mari et elle nous imposaient. Je le voyais trop rigide et trop dur, empêchant de vivre et conduisant à l'hypocrisie envers l'entourage et envers soi-même. Ainsi, la peur que m'inspirait ma sœur était plus grande que ma peur d'Allah lui-même. Que des règles, rien que des règles. Cela est interdit, cela est obligatoire, cela est permis, cela est à éviter. Dans cet islam-là, le croyant est conditionné dans tous ses faits et gestes. Il ne peut rien faire, dire ou penser sans être canalisé pour plaire à Allah. Déjà, je me demandais pourquoi cet Allah nous demandait des prières 5 fois par jour. J'avais même posé la question à ma sœur. Pourquoi prie-t-on? Pour remercier Allah de tout ce qu'il nous donne. Mais pourquoi le remercier 5 fois par jour? Est-ce qu'une fois ne suffirait pas? Elle n'avait pas trouvé tout de suite quoi répondre. C'est Allah qui demande de prier 5 fois par jour. On doit lui obéir et se soumettre, avait-elle déclaré pour finir. Cette réponse ne m'avait pas convaincu. Aussi, quand je ne trouvais pas l'occasion de faire ma prière, je ne la faisais pas, car pour moi la prière ne consistait pas à remercier Allah, comme disait ma sœur, mais à me sentir proche de lui. Donc, je ne priais que quand j'en avais besoin, et le reste du temps je faisais seulement semblant. Le bateau entra dans le port de Marseille. J'avais les yeux écarquillés, comme cette ville me paraissait immense. Quelque chose de mystérieux émanait des rochers aux formes fantasques sur le rivage, mais les frondaisons sur les hauteurs me rappelaient Tunis. C'était encore l'esprit du Sud qui parlait. Le passage à la douane représentait mon premier contact avec le monde occidental. Craintif, je m'attendais à entendre de mauvaises paroles, mais pas du tout. Ces hommes en tenue réglementaire souriaient, faisaient leur travail avec sérieux, sans chercher à nuire aux étrangers. Est-ce qu'on m'avait menti sur la méchanceté des Occidentaux? Je respirai un grand coup et me détendis un peu. La longue montée vers Paris commença. Je découvris la variété des paysages français, les petites villes de province, les villages isolés, les fermes perdues au milieu des champs, les bois, les forêts, mais aussi les usines, les immeubles de plusieurs étages, les grues énormes, les centres commerciaux. La France m'apparaissait comme un pays très moderne qui avait su cependant conserver son passé, ses caractéristiques. Il n'y avait rien de diabolique dans ces architectures, ces paysages. Certes, les gens semblaient être très occupés, mais leurs visages exprimaient en apparence la sérénité. Dans les cours, sur les terrains de sport, les enfants s'amusaient, riaient librement. En une seule journée, j'emmagasinais tellement d'images nouvelles que ma tête me semblait toute cotonneuse lorsque nous arrivâmes à Saint-Gratien. Mon oncle vivait en appartement, dans une cité où tous les voisins étaient des Européens. La famille nous accueillit avec une joie hystérique, des cris, des larmes, des embrassades, des rires. Avec la fatigue du voyage, je me sentais très faible, aussi petit qu'une mouche, osant à peine ouvrir la bouche. Je retrouvais mon grand-père maternel qui avait rejoint son fils après la mort de ma grand-mère. C'était la première fois que je le revoyais depuis. Je m'en souvenais à peine, mais sa présence me rassura, car il me rappelait ma grand-mère que j'avais beaucoup aimée. La femme de mon oncle apporta mes affaires dans sa chambre et me montra mon lit non loin du sien. « Voilà ta chambre, mon fils. Repose-toi bien. » Grâce à mon grand-père, le lien avec Tunis était maintenu. La sagesse de cet homme majestueux suscitait autour de lui comme une parcelle de terre natale sur laquelle je pouvais poser le pied sans crainte. Mais dès le lendemain, j'aurais à affronter la réalité d'un monde inconnu, bien éloigné de ceux qu'on m'avait appris jusqu'alors. Je ne trouvais le sommeil que difficilement, malgré la fatigue de ces 48 heures passées presque sans dormir, dont une partie sur le bateau, dans l'excitation de la découverte. Le lendemain, mon oncle s'occupa de m'inscrire dans une école professionnelle. Comme l'avaient souhaité mes parents, il commença par contacter les lycées professionnels, ceux qui n'étaient pas mon propre goût. Je rêvais de devenir vétérinaire. Pour cela, je devais d'abord suivre la voie classique jusqu'au baccalauréat. Heureusement, les dates d'inscription des filières techniques étant closes, mon oncle dut m'inscrire au collège Jean Zay de Saint-Gratien, où étudiaient tous ses enfants.
Je fus inscrit en classe de 5e, l'équivalent de la 2e secondaire en Tunisie, au même niveau que ma cousine qui avait mon âge. Les premiers jours de cours furent terrifiants, et je dus faire preuve d'un grand courage. Seul connaissant mal la langue française, contraint de m'accoutumer rapidement à une nouvelle mentalité et de lutter contre ma timidité naturelle, je ne parvenais pas à me lier avec mes compagnons de classe. Mes complexes mettaient un frein à mes contacts et je ressentais aussi une espèce de gêne inexplicable. La proximité de ma cousine dans l'établissement me réconfortait un peu. Pendant la récréation, je la cherchais désespérément dans la foule brouillonne des élèves, et dès que je l'apercevais, j'allais vers elle et m'empressais de lui confier mes impressions. Les professeurs se montrèrent particulièrement compréhensifs à mon égard. Consciencieux, ils prenaient sur leur temps libre entre les cours pour me soutenir dans mon travail, surtout le professeur de français. Je n'oublierai jamais leur gentillesse et leur dévouement. Toutefois, dans ces débuts délicats, hésitants, je me méfiais d'eux. L'image satanique de l'Européen inculquée par mon beau-frère et par les islamistes continuait de m'influencer. Chez moi, le temps de la candeur avait été si éphémère. Malgré le handicap de la langue, je pris un bon départ. À la fin du premier trimestre, mes résultats scolaires étaient très satisfaisants. Pour améliorer mon français, je me rendais fréquemment à la bibliothèque du collège. Je dévorais des romans, des journaux, des livres de sciences. Ma soif d'apprendre était telle que la documentaliste me prit en affection. Un jour, je tombais sur une traduction française du Coran. Étrange. Pour quelle raison les ennemis de l'islam avaient-ils publié un tel ouvrage ? Était-ce un piège ? J'avouai ma surprise à la documentaliste. « Il n'y a rien de très surprenant à cela, me dit-elle. Une bonne bibliothèque n'a pas de parti pris. Elle doit offrir à tous un choix le plus large possible. Comme tous les textes sacrés, le Coran appartient à l'histoire de l'humanité. Il est donc normal que tu le trouves ici. C'est mon rôle de mettre à la disposition des élèves l'ensemble des connaissances humaines, même si ce livre est rarement consulté. Mais vous êtes des chrétiens. Pourquoi vous intéresseriez-vous à l'islam ? Vois-tu, ce collège appartient à l'école laïque. Les professeurs peuvent enseigner aux élèves l'histoire des religions, même si en aucun cas ils ne les obligeront à les pratiquer. Comprends-tu la nuance ? Oui, il me semble, bredouillai-je, peu convaincu. Et puis, il y a dans le collège des élèves d'origine nord-africaine nés en France et qui ne connaissent pas la langue arabe. C'est aussi à eux que s'adresse cette traduction. Mes pensées demeuraient confuses. Quelle était la différence entre étudier une religion et la pratiquer ? Pour quelle raison chercher à connaître une religion quand on ne croit pas en elle ? Pour moi, il n'y en avait aucune. Les mots de la documentaliste me semblaient suspects. Comment les chrétiens, qui ont combattu l'islam autrefois, acceptaient-ils de laisser les élèves lire le Coran ? Pourquoi avaient-ils traduit le Coran en français ? Peut-être pour nous connaître et savoir ainsi comment nous combattre ? Dans ce cas, nous aussi, nous devions les comprendre pour pouvoir nous protéger d'eux. Cela me permit de m'ouvrir plus à la compréhension et au savoir de la culture européenne. La documentaliste était étonnée du nombre de livres que je lisais, soit ceux que je consultais dans la bibliothèque pendant les heures de pause, soit ceux que j'empruntais pour les lire à la maison. Je me concentrais sur les livres d'histoire et de sciences naturelles, particulièrement sur les animaux, ceux qui me passionnaient. Les vacances d'hiver arrivaient. Ce serait bientôt Noël. Mon oncle acheta un grand sapin. Cela me rappela les premiers temps de l'Ariana, quand on fêtait la fin d'année. Cette fois, je la fêterai en terre occidentale. Dans les rues et les magasins, tout le monde préparait cette fête. Il y avait des décorations partout. Le Père Noël qui se déplaçait et distribuait des cadeaux aux enfants du quartier. Cette fin d'année 1980 reste pour moi inoubliable. Pendant ces premiers mois, rien ne pouvait me distraire de mon but, réussir mon année scolaire. Je me consacrais exclusivement à mes études. L'ambiance était bonne à la maison malgré les crises de mauvaise humeur de mon oncle, en général pour des questions d'argent. C'est qu'il était avare. Pour lui, tout était calculé au centime près. La lumière devait être éteinte à 23 heures. Les heures du dîner, du petit déjeuner et du déjeuner devaient être respectées à la minute près. C'était une sorte de régime militaire à la maison. Tout le monde devait obéir sans discussion, sinon il se retrouvait enfermé dans une chambre ou jeté dans la rue. Tout le monde le craignait. Les enfants ne trouvaient un peu de liberté qu'en dehors de la maison. Dès qu'ils revenaient, tout devait rentrer dans l'ordre. Ma tante veillait au grain pour qu'ils ne s'aperçoivent de rien. Quand l'un de nous faisait une bêtise, elle en prenait souvent la responsabilité. C'était elle qui était punie, et même parfois battue. Tout cela ne me dérangeait pas trop, parce que tout le monde m'aimait bien, et que mon oncle me traitait d'une façon un peu à part.
Mais quand j'avais besoin de quelque chose, je le demandais à mon grand-père ou à ma tante plutôt qu'à lui directement. Mon grand-père m'aimait bien aussi. Normal, j'étais l'enfant de sa fille préférée. Je passais de bons moments avec lui puisque nous partagions la même chambre. Il adorait me donner des conseils. « Mon petit, » me disait-il, « j'ai presque 100 ans. J'ai eu le temps d'apprendre beaucoup dans ma vie. Alors, profite, en tant que je suis encore en vie. Comme dit le proverbe, demande conseil à qui a de l'expérience. » Mon grand-père n'avait rien à voir avec ma grand-mère. Je voyais en lui un homme dur et fier en même temps. Il n'avait pas d'amis dans le quartier et ne voulait pas en avoir. Pour lui, ça n'aurait servi à rien. Il était toujours dans sa chambre, mais il sortait parfois pour aller au marché, marcher un peu ou s'asseoir dans le jardin public. Je l'ai accompagné plusieurs fois. Il était ponctuel comme une montre. Il faisait tous les jours la même chose, dans une routine bien réglée. Je n'avais jamais vu personne aussi ponctuel dans tous ses faits et gestes. J'appris beaucoup de lui. Il me racontait sa jeunesse. Il n'avait presque jamais travaillé dans sa vie car ses parents lui avaient laissé une grande fortune. Mais à présent, il n'avait plus un centime à cause de ses anciens amis arabes. Grand-père détestait les Arabes. Certes, dans le nord de l'Afrique, c'est courant d'insulter les Arabes, et il y a même des proverbes pour ça. Mais la haine de mon grand-père envers eux était sans limite. Quand je sortais avec lui et que nous rencontrions un mendiant arabe, il lui donnait de l'argent. Par contre, quand il voyait un mendiant français, il ne lui donnait rien. « Pourquoi donnes-tu de l'argent aux Arabes que tu n'aimes pas, et pas aux Français ?» lui demandai-je. « Je donne de l'argent aux Arabes pour qu'ils restent des mendiants durant toute leur vie. Je ne donne pas aux Français pour qu'ils aillent se chercher un travail. » Ce comportement de mon grand-père et sa haine envers les Arabes était incompréhensible pour moi. Était-ce parce qu'il était d'origine turque et que sa fierté de Turc le poussait à agir ainsi, ou à cause de ses origines juives? « Regarde mon fils, me dit-il un jour, je te dis une vérité. Les non-arabes, en général, ils ne te disent pas bonjour. Mais le jour où l'un d'eux te dit bonjour, il te le dit de bon cœur. Par contre, un arabe, chaque fois qu'il te dit bonjour, c'est parce qu'il y trouve un intérêt ou un profit. Quand un arabe ne te dit pas bonjour, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de toi. Donc, méfie-toi des arabes qui te disent bonjour et qui cherchent à parler avec toi. » Une fois, il me confia même un secret. Quand je veux insulter les arabes, je fais semblant d'insulter mon fils Larbi, dont le nom veut dire l'arabe, et personne ne sait que je suis en train d'insulter les arabes. Mon grand-père faisait ses prières tous les jours à l'heure, même la prière de l'aube, et il lisait le Coran tous les jours. Il n'a jamais abandonné ses habits traditionnels tunisiens, même en France, mais il détestait l'islamisme. Quand on voyait à la télé les informations sur la révolution iranienne, il traitait Khomeini de diable qui se prend pour un dieu. Il les maudissait lui être son engeance, et il se retirait dans sa chambre, refusant d'en voir davantage. Chez mon oncle, il n'y avait que lui, grand-père et moi qui faisions la prière tous les jours. Les enfants ne la faisaient pas, ou rarement, lorsque leur père le leur demandait. Moi aussi, je suis habitué à cette situation. Je faisais la prière quand j'y étais obligé, ou que je voulais demander de l'aide à Allah. J'étais bien intégré au mode de vie de la famille, et me considérais comme un de ses enfants. Même les voisins croyaient que j'étais un fils de mon oncle, car c'était moi qui l'accompagnais la plupart du temps quand il en avait besoin. Ce n'était pas un homme si difficile à vivre, au fond. Il avait horreur qu'on le contrarie, mais il suffisait de faire semblant, et tout allait bien. À la fin de l'année scolaire, je fus admis en 4e. La moyenne de mes notes était même supérieure à celle de ma cousine. Je me voyais déjà au bout du chemin avec ma blouse blanche de vétérinaire. Mais mon oncle me félicita à sa façon. « Je suis fier de toi, mon garçon, mais ça ne suffit pas. Tu dois faire encore mieux dès septembre prochain. » L'intégration. Presque un an après mon arrivée en France, je parlais déjà assez bien le français. Du moins, tout le monde me comprenait. Je m'étais bien intégré, et je ne sentais aucun racisme à mon endroit. Dans ma classe, j'étais considéré comme tous les autres élèves. Il y avait aussi ma cousine et 2 Africains. Tous les autres étaient des Espagnols et des Français. Dans notre quartier, je n'ai jamais ressenti une injustice ou une attitude raciste. Cette situation me donnait confiance en moi et me convainquait peu à peu que ma sœur et son mari m'avaient raconté des mensonges. Malgré cela, au fond de moi, je restais méfiant. Je me disais que tout cela était trop beau pour être vrai. Le début de l'été 1981 apporta une bonne nouvelle. Ma mère allait venir à Saint-Gratien pour quelques semaines. Je comptais les jours avec nervosité. Ma mère arriva enfin, sans sefsari et habillée à l'européenne, bien coiffée et maquillée. Au début, je ne la reconnus même pas.
À 43 ans, on aurait dit une jeune fille. Quel bonheur de serrer dans mes bras celle que j'aimais tant. Ma mère pleura de joie et me contempla longuement, comme si elle ne pouvait se rassasier de ma vue. « Comme tu as grandi, mon fils », finit-elle par dire avec un brin de tristesse dans la voix. Son visage laissait tout de même apparaître à présent les marques d'une vie placée sous le signe de la continuelle déception. Sa force était identique, le poids de sa défaite également. La situation avait continué à se dégrader avec mon père, et elle avait enfin obtenu le divorce. Elle espérait connaître un moment de répit chez son frère. Mon bras malade ne s'était toujours pas remis. Si cette blessure m'avait ouvert les portes du voyage, il m'importait de la soigner rapidement. Mon oncle avait attendu que je sois inscrit à la sécurité sociale pour m'emmener voir un médecin. Après consultation, une opération se révéla nécessaire. Quelques jours plus tard, j'entrai à l'hôpital, la peur au ventre. L'opération se déroula dans de bonnes conditions. Le plâtre une fois enlevé, je devais me rendre à des séances de rééducation quotidienne, et ce pendant plusieurs semaines. Cela fut fait scrupuleusement mais ne donna aucun résultat positif. Une deuxième opération fut décidée pour la fin de l'année 1981. Pendant les vacances d'été, je me consacrais à la lecture de la langue française de manière intensive. Ma volonté n'avait jamais été aussi tenace. L'avenir me réservait de drôles de surprises. Je le pressentais instinctivement comme un animal pressant l'arrivée d'un cataclysme naturel. Apprendre était ma meilleure arme, une façon de me rapprocher de Dieu, mon Dieu à moi, celui de ma grand-mère. Le 4 août, j'atteignis mes 15 ans. Une grande fête fut organisée, et ma mère prépara de merveilleuses pâtisseries comme au bon vieux temps de l'Ariana. À la fin de l'été, ma mère décida de rester définitivement à Paris. Elle avait pris cette décision dès son départ pour la France, j'en suis à peu près certain. Ce choix répondait à un désir de liberté. Son mariage forcé l'avait privée de sa dignité de femme indépendante. En prenant le risque de le rompre, elle retrouvait enfin cette dignité. Sauf que le monde du travail lui était totalement inconnu et qu'elle repartait de zéro. Le bénéfice de cette liberté tant recherchée commençait par l'apprentissage du français. Il était primordial qu'elle pratique assez bien la langue de notre pays d'accueil pour espérer y trouver un emploi. Elle avait déjà de bonnes bases, puisqu'elle avait étudié dans une école française avant son mariage. Je l'accompagnais 3 fois par semaine au cours du soir où elle améliorait son français. Nous ne nous quittions pas, et son courage me renforçait dans ma volonté de vaincre. Elle et moi, mon oncle et sa famille, grand-père, nous aurions dû recomposer tous ensemble dans le spacieux appartement de Saint-Gratien, l'harmonie familiale qu'avait connue la maison de la Médina sous l'égide de ma grand-mère. Mais les colères de mon oncle éclataient à tout moment et n'étaient pas de nature à favoriser un climat de sérénité. Usée par des années de disputes avec mon père, ma mère supportait mal les sautes d'humeur de son frère et son avarice. De plus, ma relation privilégiée avec elle éveilla la jalousie de mon oncle. La présence de sa sœur faisait de l'ombre à son rôle de mâle dominant, lui qui n'était jamais si heureux que lorsque les autres vivaient sous sa dépendance. Sûr de son jugement, il n'admettait pas que l'on puisse agir sans lui avoir demandé conseil au préalable. Son expérience lui semblait irremplaçable. Les vieux démons de la tradition mal digérée parlaient plus fort que la raison. En septembre, je rentrais en classe de 4e, plus motivé que jamais. Mais les relations entre ma mère et son frère se détérioraient chaque jour. Ma mère n'avait pas quitté mon père pour revivre les mêmes conflits. Bien évidemment, je la soutenais, ce qui augmentait la colère de mon oncle. « Toi, un garçon, tu donnes raison à une femme qui ne connaît rien à la vie ici ?» Finalement, ma mère emménagea dans une chambre de bonne située dans le 19e arrondissement de Paris, à la station Jean Jaurès. Elle, qui avait vécu au milieu de ses enfants, dans une villa spacieuse entourée d'un magnifique jardin, voilà qu'elle se trouvait désormais dans une cage à lapins, seule et sans amis. Quelle ironie du sort. Elle obtenait enfin son indépendance, mais au prix le plus élevé. À croire qu'il faut descendre au plus bas avant de pouvoir reconstruire une vie. Elle ne pouvait même pas me prendre en charge tant qu'elle n'avait pas obtenu sa carte de résident, trouvé un emploi et un logement plus grand. Alors, elle me téléphonait régulièrement pour demander de mes nouvelles. À la fin de l'année 1981, je réintégrai l'hôpital d'Argenteuil. Là, je sympathisais avec une infirmière très jeune, au visage fin et aux yeux en amande. Quand elle entra dans ma chambre la première fois, je fus immédiatement ému par sa présence. La douceur de ses gestes et de ses attentions témoignait d'un esprit ouvert. La veille de Noël, nous eûmes une de ces conversations rares et profondes qui marquent pour le reste de la vie. « Comment vous sentez-vous » me demanda-t-elle en souriant. « Je me sens bien, mais j'ai un peu peur.
Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Le docteur Four est un excellent médecin. Il a une grande habitude de ce genre d'opération. Vous êtes gentille, marmonnai-je. D'après votre dossier, je vois que vous êtes né à Tunis. Vous vivez en France depuis combien de temps? J'habite chez mon oncle depuis septembre 1980. La vie ici, ce n'est pas trop dur. Au début, on se sent perdu. Mais depuis que ma mère est venue s'installer ici, je me sens mieux, répondis-je, un peu surpris par ces marques d'intérêt. Je suis sans doute indiscrète, mais que fait votre mère? Elle cherche du travail, dis-je en baissant les yeux. J'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours. Et pourquoi êtes-vous partis tous les deux de votre pays? C'est une longue histoire. La vie là-bas était très difficile. Pardonnez-moi, je suis vraiment indiscrète. Oh non, protestai-je. Ça me fait du bien de parler. Vous savez, dans mon pays, il y a beaucoup de croyants. Mais certains musulmans cherchent à diriger les autres. Voilà pourquoi ma mère et moi avons quitté le pays. Je vois, la religion est parfois une source de conflit. On entend tout et n'importe quoi au sujet de l'islam, notamment à propos des femmes qui sont bafouées, dit-elle avec gêne. Selon le Coran, les hommes et les femmes sont au même rang. Mais certains musulmans, les intégristes, se font une idée fausse de la vie et veulent tout réformer. Ils prétendent par exemple qu'une femme qui reste seule dans une pièce avec un homme attire les mauvais esprits. C'est ridicule. Je partage votre opinion. Et pourquoi les femmes doivent-elles porter le voile? N'est-ce pas une façon de les abaisser? Je me redressai sur mon lit avec fougue. Il y a 1000 façons de porter le voile, m'emportai-je. C'est avant tout un signe de noblesse et de courage. Êtes-vous croyante? L'infirmière observa un instant de silence et s'assit sur la chaise à côté de mon lit. C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Vous savez, en Occident, la religion a perdu beaucoup d'adeptes. Le désir de consommer, de s'enrichir, de monter toujours plus haut dans l'échelle sociale détourne les gens de l'Église. Je crois avant tout à la raison, à la logique. Mais le respect des autres, de leurs croyances, est pour moi fondamental. Je suis une humaniste. C'est pour cela que j'apprends ce métier. Je suis en stage. Plus tard, je compte travailler dans une association humanitaire en Afrique pour soigner les malades, les musulmans comme les chrétiens et les animistes. Brusquement, je pensais à ma sœur et à mon beau-frère, à leur intolérance, et j'eus honte pour eux. Il faut aimer Dieu, chercher le chemin, marmonnai-je. Il y eut un long silence, comme si nos pensées inavouables communièrent secrètement. Les chrétiens et les musulmans se sont fait beaucoup de mal, reprit-elle. C'est sans doute une utopie, mais je voudrais tant que la paix s'installe entre les peuples. Moi aussi, je suis pour la paix, mais je me demande, un musulman peut-il épouser une chrétienne? Ça semble difficile. Dans ce cas, la religion serait une ennemie de la paix. Nous échangeâmes un regard compréhensif, et je mesurai soudain combien cette jeune fille ressemblait aux images de mes rêves. J'aurais aimé lui prendre la main, la serrer. Mais ce geste me faisait une peur immense, et je n'en eus pas le courage, sachant que c'était interdit par l'islam et considéré comme un grand péché. Je fermai les yeux un court instant. Peut-être bien, dis-je en soupirant. L'âge que j'avais à l'époque, 15 ans, était prématuré pour qu'un garçon ressente pour la première fois l'émotion de l'amour. Ce genre de sentiment était pour moi un grand tabou. Il ne fallait pas y penser et encore moins y faire allusion. Je devais le rejeter parce que, en principe, la femme est un diable qui cherche à tenter l'homme pour l'éloigner du chemin d'Allah. Pourtant, je ne ressentais aucun éloignement d'Allah en la présence de cette gentille infirmière. Son comportement était tout à fait naturel et bon. De mon côté, je ressentais plus que cela, un élan d'amour. Mais si je ne savais pas l'exprimer, c'était principalement parce qu'elle était plus âgée que moi. Avant de s'en aller, elle me souhaita bon courage. Je restai bouche bée à la regarder quitter ma chambre. J'aurais bien aimé qu'elle reste plus longtemps avec moi. Bien sûr, ce n'était pas possible, elle avait d'autres patients et devait faire son travail. Toi de même, m'empressai-je de répondre avant qu'elle ne disparaisse. Elle se retourna pour me décocher un sourire complice, et j'attendis une bonne partie de la nuit qu'elle revienne me voir. En vain. Le lendemain, j'appris qu'elle avait terminé son service après m'avoir quitté. Une semaine après, le jour de l'an, je trouvai sur ma table de chevet un roman accompagné de ses vœux. Un roman d'amour. Je le relus plusieurs fois, espérant toujours y déceler un sens caché. Je la guettais en vain dans les couloirs. La reverrai-je un jour, cette jeune fille aux yeux si émouvants? Cette discussion avait débloqué en moi des freins. Rester à l'écart des gens était décidément une attitude stérile. La vérité se trouvait partout. Ma méfiance à l'égard des Européens avait reculé.
Je voulais m'intégrer à la société, devenir un citoyen du monde à part entière, vivre en aventurier de l'âme humaine et non pas en simple visiteur. Ce 1er janvier 1982, je me sentais libre et fort pour affronter le monde. L'humanisme ne pouvait pas être une simple comédie. Je sentais de la sincérité et de la transparence dans l'esprit des gens que je fréquentais partout, à l'école, dans la rue, dans le quartier, chez les grands, les vieux, les jeunes, chez les femmes et les hommes. J'étais de plus en plus convaincu que l'Occident ne veut pas de mal aux musulmans et que ceux-ci ne s'imaginent cela rien que pour se compliquer la vie. Le plâtre de mon bras retiré, le docteur Four eut la désagréable surprise de constater que la fracture n'était toujours pas réduite. Malgré de nombreux examens, on ne trouva aucune explication médicale susceptible d'éclaircir ce mystère. Les séances de rééducation ne changèrent rien à la situation. Décidément, il y avait dans cette fracture qui refusait de guérir quelque chose d'étrange, comme si le destin l'interdisait. Bientôt, j'abandonnai la kinésithérapie. Au moins, je pouvais utiliser mes doigts normalement. Alors que j'approchais de mes 16 ans, mes relations avec mon oncle commencèrent à s'assombrir sérieusement. Depuis le départ de ma mère, il avait voulu renforcer son autorité, mais je n'étais plus un jeune garçon craintif, et j'obtenais de bons résultats à l'école. Par conséquent, ses colères étaient injustifiées, et je me rebiffais. Un jour, ne supportant pas que je lui tienne tête, il leva sa canne pour me frapper. Je le bousculai d'un brusque mouvement d'épaule, pris mes affaires et rejoignis ma mère à Paris dans sa chambre de bonne. J'étais obligé de retourner tous les jours à Saint-Gratien pour finir le dernier trimestre. Nous vivions tous les deux une vie d'ermite, frugale et laborieuse mais heureuse. L'été 1982, j'obtins haut la main mon passage en classe de 3e et reçus un certificat d'encouragement. L'été au bled. Pour me récompenser de mon excellent travail, ma mère m'avait offert le voyage pour Tunis. Les retrouvailles familiales furent joyeuses, les liens du sang l'emportant sur les blessures du passé. De plus, ma réussite en terre étrangère faisait de moi un véritable héros. J'avais connu la solitude, surmonté ma peur, bravé la folie du monde occidental. On me témoignait un nouveau respect. Ma 2e sœur prépara un festin, et je fus placé au bout de la table. Tout le monde me regardait avec considération, comme si je débarquais d'une planète lointaine. Par ailleurs, les choses avaient pris un tour nouveau. Mon beau-frère coulait provisoirement ses jours en prison. Les autorités avaient en effet jugé ses activités politico-religieuses dangereuses, propres à mettre en danger la stabilité de l'État. On lui reprochait de préparer une révolution islamiste inspirée du modèle iranien. Les principaux chefs du MTI avaient été arrêtés et mis à l'ombre. Le climat politique était tendu. La révolution iranienne avait retenti dans tous les pays d'Afrique du Nord, secouant les esprits, réveillant les passions, donnant du poids aux intégristes tunisiens. Le gouvernement était en permanence sur ses gardes. La police envoyait ses agents s'infiltrer un peu partout, afin d'étouffer dans l'œuf le serpent islamiste qui rampait dans l'ombre. Bientôt, l'Occident alla connaître des attentats sanglants commandités indirectement ou directement par l'internationale islamique. La guerre islamique des enragés d'Allah s'organisait malgré le vacarme des politiciens. Rien n'indiquait le moment ni le lieu où elle commencerait à flamber. Mais il y avait dans l'atmosphère comme une odeur de mort. Le changement d'aspect de Samira m'avait choqué dès mon arrivée. Elle était mal habillée, on aurait dit une servante. Ce n'était plus la femme forte que je connaissais. Elle était seule avec 2 enfants, un garçon et une fille. Elle donnait des cours particuliers de mathématiques pour gagner un peu d'argent, mais comme ce n'était pas assez pour payer son loyer, et elle avait été obligée de déménager dans la maison de l'Ariana. Elle occupait une des chambres avec ses enfants et s'occupait de tout à la maison. Son mari étant en prison, elle était obligée d'aller le visiter toutes les semaines pour lui apporter à manger. Elle se privait pour garder le peu d'argent qu'elle recevait comme aide de charité de la part des islamistes. Elle que j'avais toujours connue la tête haute, elle marchait aujourd'hui la tête basse et ne regardait plus les autres dans les yeux. Elle ne trouvait plus le temps de propager l'islamisme, ni de discuter de morale islamique. Occupée qu'elle était par ses enfants, son mari, son père et le reste de la famille. Elle était résignée, une vraie carpette. Quand je lui en parlais, tout ce qu'elle trouva à dire, c'est que tout cela était une épreuve voulue par d'Allah pour tester notre croyance et renforcer notre foi. Mais je sentais bien qu'elle n'en était pas convaincue et qu'elle ne le répétait que pour s'en convaincre elle-même. Est-ce qu'elle regrettait d'avoir suivi les islamistes? Est-ce qu'elle était consciente de tout le mal qu'elle avait fait à notre famille?
Était-elle consciente de la déchirure qu'elle avait opérée en chacun de nous? Ces questions, je me les pose toujours, et je ne sais pas si j'en aurai la réponse un jour. Cet été-là, alors que j'étais à Tunis, nous apprîmes que ma mère venait de se remarier avec son cousin, son premier amour, celui qu'elle avait toujours aimé. Il était venu en France, totalement ruiné et gravement malade, pour suivre un traitement qui se révéla hélas inopérant. Mais peu importait à ma mère, elle put ainsi l'entourer de son affection jusqu'à la fin. Elle avait trouvé un emploi et venait d'emménager dans un logement plus grand. Plus rien ne l'arrêtait. Sa seule obsession désormais était de tout faire pour sauver ceux de ses enfants, qu'elle pouvait encore soustraire à l'emprise islamiste. Mes frères se préparèrent à rejoindre Paris. Ils voulèrent connaître eux aussi la vie occidentale, vivre cette expérience unique qui formerait leur esprit à de nouvelles réalités. Mon père allait donc se retrouver privé de la plupart de ses enfants, entouré seulement de mon petit frère et de ma deuxième sœur dont le fanatisme religieux avait considérablement empiré. Pour éviter d'envenimer les choses, je me gardais bien d'exprimer à cette dernière mes jugements favorables à l'égard des Européens. Elle qui me considérait toujours comme un être naïf, elle aurait eu beau jeu de me reprocher ma faiblesse, ma faillite devant l'ennemi. Mais Samira n'était plus la femme que j'avais connue, et ses paroles ne me touchaient plus et ne me faisaient plus peur, ni à moi ni au reste de la famille. Même mon père ne la traitait plus comme avant. Il lui parlait parfois comme à une esclave, et elle ne pouvait rien dire puisqu'elle habitait chez lui et dépendait économiquement de lui. La situation s'était retournée. Elle était à sa merci, et devait lui obéir sans aucune opposition, comme l'islam le lui avait appris. La femme doit obéir à l'homme, qu'il soit son mari ou son père. Elle me conduisit au bout de quelques jours à Bizerte, à la prison El Nadour, où son mari était incarcéré avec ses compagnons islamistes. L'endroit était truffé de gardes armés. Sur l'un des toits à l'entrée du camp, il y avait une mitrailleuse prête à ouvrir le feu au moindre mouvement suspect. Cet important déploiement sécuritaire témoignait de la gravité avec laquelle les autorités appréhendaient désormais l'intégrisme religieux. Nous passâmes plusieurs barrières de contrôle avant de parvenir à la cellule de Salah. Ma sœur et son époux s'embrassèrent sans effusion excessive. L'affection n'avait pas de place en ce lieu, ni dans la vie d'un révolutionnaire. « Ah, Karim, enfin !» s'exclama ensuite Salah Karkar. Il ne semblait pas avoir subi de mauvais traitements. Les traits de son visage étaient seulement marqués par une légère fatigue. Sa foi en la révolution islamique l'avait préservé de la déchéance physique et morale. La croyance est le meilleur remède contre la privation. Son regard tranquille montrait la fermeté de sa patience, le déterminisme de son combat. « Alors as-tu résisté aux diables européens ?» me questionna-t-il. Je maîtrisais à présent parfaitement l'art d'éviter la confrontation. Je lui dis ce qu'il voulait entendre sans m'impliquer. Je les ai laissés venir à moi pour mieux les observer. Ils se sont dévoilés, mais ils n'ont jamais su que j'avais compris leur manège. Bien, j'en suis très heureux. Écoute-moi attentivement maintenant. L'État tunisien s'est transformé en une machine despotique infernale. Les politiciens m'ont emprisonné alors que je suis un honnête homme. Ils m'ont jeté derrière les barreaux comme un vulgaire chien pour la simple raison que je défends la liberté des croyants. Est-ce un crime de vouloir vivre dans l'amour d'Allah ? Je suis la victime de la plus grande des injustices. Mais mon emprisonnement sert la cause de l'islam. Sache que d'autres combattants ont repris le flambeau. Bientôt, l'État islamique sera vainqueur, c'est la volonté d'Allah. En attendant ce jour de gloire, poursuis sans relâche ton apprentissage pour que demain tu puisses participer à la révolution. Puis mon beau-frère prit ma sœur à part, et ils entamèrent une conversation à voix basse. Il parlait aussi discrètement que possible, mais j'entendais malgré tout. Il lui donna des instructions, une liste des contacts. Salah Karkar continuait visiblement de communiquer avec le parti islamiste par l'entremise de ma sœur. Cette rencontre hebdomadaire lui permettait de diriger le mouvement. À ce que je compris, il était en conflit avec Rached El-Ghanouchi. Il accusait celui-ci de trahison au plus haut niveau touchant la cause islamiste. Il dit à ma sœur que Rached était probablement un espion de l'État tunisien et qu'elle devait mettre en garde les gens du parti contre lui et son entourage. Il évoqua aussi les négociations avec l'État pour la libération des détenus islamistes. Il était furieux, disait qu'il préférerait mourir qu'abandonner ou changer leur projet et qu'il n'y avait pas à discuter avec l'ennemi. Les détenus étaient divisés entre pro-Ghanouchi et pro-Karkar, c'est-à-dire entre ceux qui voulaient négocier avec l'État et ceux qui refusaient toute discussion. La fracture commençait à prendre de l'ampleur, ce qui allait changer la donne pour l'avenir du mouvement islamiste. La guerre commençait à prendre de l'ampleur, ce qui allait changer la donne pour l'avenir du mouvement islamiste. La guerre commençait à prendre de l'ampleur, ce qui allait changer la donne pour l'avenir du mouvement islamiste. La guerre commençait à prendre de l'ampleur, ce qui allait changer la donne pour l'avenir du mouvement islamiste. La guerre commençait à prendre de l'ampleur, ce qui allait changer la donne pour l'avenir du mouvement islamiste. La guerre commençait à prendre de l'ampleur, ce qui allait changer la donne pour l'avenir du mouvement islamiste. La guerre commençait à prendre de l'ampleur, ce qui allait changer la donne pour l'avenir du mouvement islamiste. La guerre commençait à prendre de l'ampleur, ce qui allait changer la donne pour l'avenir du mouvement islamiste. La guerre commençait à prendre de l'ampleur, ce qui allait changer la donne pour l'avenir du mouvement islamiste. La guerre commençait à prendre de l'ampleur, ce qui allait changer la donne pour l'avenir du mouvement islamiste. La guerre commençait à prendre de l'ampleur, ce qui
La visite finie, nous retournâmes à la maison. Ma sœur ne dit aucun mot sur le chemin du retour, comme si elle ne croyait plus à son mari. Mais il était visible qu'elle continuerait à le suivre jusqu'au bout. Elle ne retournait à sa misérable vie présente que pour lui apporter la semaine suivante la nourriture qu'il réclamait. 2 jours avant la visite à la prison, je l'avais vu préparer toutes sortes de nourriture, du poulet, de la viande, 3 à 4 sortes de fruits, un vrai festin. En effet, les prisonniers politiques ayant droit chacun à une visite par semaine, les familles de 7 détenus s'organisaient pour couvrir les 7 jours de la semaine. On leur préparait à manger comme pour des rois. De là leur bonne mine. Ils n'avaient rien d'autre à faire que manger et dormir, discuter et faire la prière. En revanche, Samira et ses enfants ne goûtaient pas à cette nourriture. Ils devaient se contenter d'une maigre soupe. J'étais triste de la voir dans une situation aussi précaire, mais tout ce que ma mère avait prédit était vrai. Ma sœur était sans travail ni soutien. Pratique anti-islamique ou pas, je fêtais le 4 août 1982 mes 16 ans à ma façon, sans demander la permission à personne, même pas à ma sœur, qui ne dit rien tant elle était occupée à assurer sa survie et celle de ses enfants. Ce séjour en Tunisie, même court, me rappela que j'étais un Tunisien et que, quoi que je fasse, je le resterai toujours. Ça, je l'avais un peu oublié, car je m'étais si bien intégré en France que je me considérais presque comme un Français. Mais ce retour au bled me rappelait mes origines, et ce que j'étais réellement, et cela induit en moi un doute sur mon identité. Je me posais la grande question. Je suis quoi? Je suis qui? Effectivement, ce retour mélangeait de nouveau toutes les cartes dans mon esprit. Et le pire, c'était de voir ce qu'était devenue ma deuxième sœur. Malgré toute ma rancune envers elle, sa détresse me choquait, et je n'accusais à ce moment ni l'islam ni l'islamisme. À mes yeux, le coupable était le gouvernement. Pourquoi Bourguiba en voulait-il autant aux islamistes? Je savais que ma mère avait eu peur de ces mêmes islamistes, mais je n'arrivais pas, à cause de mon jeune âge, à associer la peur de ma mère pour ses enfants et la peur de Bourguiba pour son peuple. Ce n'est que plus tard que je suis arrivé à le faire. Bourguiba avait pris des mesures fortes contre les islamistes. Ma mère, elle, avait assisté, impuissante et désarmée, au déchirement de notre famille. Si elle n'avait pas utilisé la ruse pour sauver de l'islamisme ce qu'elle pouvait de la famille et surtout se sauver elle-même, elle n'aurait jamais réussi. Hélas, en plaçant sa confiance dans la société française, elle se trompa encore une fois. Croyant que, en France, nous serions à l'abri de l'islamisme, elle ne veilla pas assez sur nous, pensant que le plus important pour accéder à l'indépendance était d'avoir de l'argent. Ainsi, elle se trompa plusieurs fois, comme ces gouvernements qui échouent à surmonter cette maladie transmissible à l'échelle mondiale que représente l'islamisme. Malgré la situation difficile dans laquelle se retrouvait ma sœur après l'arrestation de son mari, elle croyait encore à l'islam. Pendant tout mon séjour en Tunisie, elle ne cessa de m'engager à ne pas oublier mes origines et ma foi en Allah. Et surtout, elle me conseilla de m'inscrire dans une école où on étudie l'arabe. Tout cela m'influença et induit une fois encore en moi le doute au sujet des Français. En plus, en voyant sa situation et celle de son mari, je ne pouvais m'empêcher d'être révolté avec elle contre ce gouvernement pro-occidental qui cherchait à arracher au peuple tunisien ses racines et à le priver de son identité. Samira répétait que l'Occident n'avait pas pu atteindre ce but par la colonisation directe, mais qu'il n'était sorti de nos pays par la porte que pour revenir par la fenêtre en mettant au pouvoir des gouvernements qui servaient de ses intérêts et faisaient de nous ses esclaves soumis. À l'entendre, la seule chose qui pouvait nous sauver, c'était de nous accrocher à notre foi en l'islam et de la propager en Europe. En fait, ces idées ne venaient pas d'elle mais de son mari. Chaque fois qu'elle lui rendait visite en prison, il lui bourrait la tête et lui donnait des directives sur tout ce qu'elle devait faire et dire, comme à une marionnette. Elle était devenue une personne effacée, sans personnalité propre. L'islamisme avait obtenu d'elle ce qu'il impose à tous ses adeptes. Un effacement total. La délinquance. Fin août, je revins à Paris. Ce jour-là, l'orage menaçait. Des nuages noirs s'accumulaient à l'horizon comme un interminable cortège funèbre. Vers 17 heures, des éclairs déchirèrent le ciel, et une pluie torrentielle s'abattit sur la ville, ralentissant la circulation, chassant les piétons des rues. Lorsque la pluie cessa, une odeur de suie monta dans l'air. Le nouveau logement de ma mère se trouvait à Houille-Carrière, dans un quartier calme de la banlieue ouest. C'était un pavillon sans jardin dont le rez-de-chaussée abritait une boutique. Le logement du premier étage comptait, à part la cuisine et la salle de bain, 2 chambres et un salon.
Cet espace étroit obligeait la cellule familiale partiellement recréée à une certaine solidarité. Cependant, chacun avait ses propres activités et organisait ses journées librement. Pour ma part, étant demi-pensionnaire, je ne rentrais qu'en fin de journée, parfois tard. Pour que nous ne manquions de rien, ma mère cumulait plusieurs emplois. Pour la première fois, elle montrait des signes de fatigue. Ses yeux étaient cernés, son teint gris, son souffle court. En plus de son rôle de chef de famille, le stress urbain contribuait à l'user. Elle sortait tôt le matin et rentrait souvent après 22 heures. Quand elle arrivait, elle nettoyait la maison car personne d'autre ne s'en chargeait, à part moi quand je trouvais le temps. Chacun des autres ne s'occupait que de lui-même. Après le ménage, elle préparait à manger pour le lendemain, puis faisait la vaisselle et allait se coucher après minuit. Elle était de nouveau debout à 6 heures du matin pour nous préparer le petit déjeuner avant de partir au travail. Elle faisait ça tous les jours, même le dimanche. Elle retrouvait sa liberté et sa petite famille qu'elle avait perdue en Tunisie à cause de l'islamisme. Elle voulait se reconstruire une famille à l'exil, en donnant cette fois plus d'importance à l'argent qu'aux études. Oui, elle avait bien changé. Elle ne croyait plus que seules les études peuvent faire vivre dignement à présent, l'argent comptait aussi. Elle nous encourageait à travailler le plus tôt possible, nous sortait de nouveaux proverbes. Avec de l'argent, on trace un bon sillage dans la mer, ou bien, avec de l'argent, la queue devient la tête. Vu le changement de domicile, je ne pouvais plus poursuivre mes études au collège Jean Zay. Je dus donc changer de collège. Comme je connaissais l'arabe, je demandais à m'inscrire dans un collège où on pouvait choisir la langue arabe comme première langue. L'établissement le plus proche de chez nous avec cette option était le collège André Doucet, à Nanterre. Les élèves y étaient en majorité algériens. Je me disais que je me ferais aisément à cette nouvelle vie, où je retrouverais la confraternité nord-africaine. L'une des raisons qui m'avait poussé à choisir un collège où l'on étudiait l'arabe était la recommandation de ma sœur de fréquenter des musulmans et de ne pas oublier mes origines. En plus, comme je connaissais déjà l'arabe, j'aurais un bon niveau qui renforcerait ma moyenne générale. Avant, je n'y aurais jamais pensé. Déjà, je ne savais même pas qu'on pouvait étudier l'arabe en France. Mais après mon séjour d'été en Tunisie, plusieurs choses avaient changé en moi en constatant la détresse de ma sœur suite à l'emprisonnement de son mari. Cela, je ne l'avais pas accepté, et j'avais décidé de compatir à ma façon en m'inscrivant dans une école où j'étudierais l'arabe. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que les islamistes ont tendance à se poser en victime pour avoir le soutien des naïfs. Avec mon inscription dans cette école, je découvris un autre visage de la France. Je m'attendais à un racisme français contre les étrangers, et ce fut tout l'inverse. Un fort racisme à l'égard de la France et des Français s'était développé chez les élèves, surtout chez les Algériens. Ce racisme ne se dissimulait pas derrière des paroles diplomatiques ou voilées, comme c'est souvent le cas. Il était au contraire affiché sans honte, parfois même crié haut et fort. Je retrouvais entre les murs de cet établissement la haine que mon beau-frère n'arrêtait pas de ressasser et qu'il avait tenté autrefois de m'insuffler. Cela me choqua profondément. Dans ma classe, 4 Algériens passaient leur temps à chahuter et à semer le désordre durant les cours. Ils ne tenaient pas en place, gesticulaient en tous sens. Leur nervosité témoignait d'un déchirement intérieur, d'une instabilité psychologique flagrante. Déracinés, incapables d'ambition, se persuadant sans cesse qu'ils n'avaient aucun avenir, ils comblèrent le vide de leur existence en jurant à longueur de journée contre les Français qu'ils désignèrent comme les responsables de leur malheur. D'où venait cette rancœur? Apparemment, elle prenait sa source dans les nombreux traumatismes résultant de la guerre d'Algérie. Il faut croire que cette plaie ne s'est jamais guérie. Ces adolescents étaient noyés dans les paroles haineuses de leurs parents, eux-mêmes engloutis dans le souvenir sanglant de la guerre. Vengeance, mort aux Français qui ont brûlé nos frères et notre terre. Voilà ceux qu'ils entendaient au quotidien depuis leur plus tendre enfance. D'ailleurs, l'environnement urbain n'aidait pas à leur insertion. Ils vivaient dans des cités HLM dont les immeubles se dressaient comme des pylônes couleur béton. L'ennui rôdait partout. Il imprégnait les murs de la cité, les magasins, les parkings, les cages d'escalier, les couloirs. Dans les cours, sur les esplanades, les jeunes d'origine nord-africaine semblaient tourner en rond indéfiniment, l'air aussi maussade que les façades délavées des immeubles. Ils s'adonnaient à des jeux désordonnés qui finissaient souvent dans la confusion, trahissant un profond désœuvrement. C'est à ce moment-là que débuta la dérive qui devait me ramener vers les circuits islamistes. C'est un comportement naturel pour un Nord-Africain de se mettre du côté de ses congénères, même s'ils ont tort. Il fallait que je choisisse mon camp.
et je ne pouvais pas donner raison à un étranger, surtout un Français, même s'il avait raison. Autrement, j'aurais été considéré comme un traître, un vendu. Je n'avais pas le choix. Et puis, tout en condamnant au fond de moi le racisme de ces 4 garçons, je me sentais attiré vers eux par une force irrésistible. Le mal est aussi attractif que le bien. La violence de leurs propos nourrissait-elle chez moi une sorte d'exaltation, une vibration de révolte, un romantisme noir? Je me liais d'amitié avec eux et glissais bientôt tragiquement du mauvais côté. De simples camarades au début, nous devînmes des amis inséparables. Très vite, j'obtins leur confiance, et plus vite encore, je devins leur complice. Étrangement, mes compagnons n'avaient pas encore été touchés par l'islamisme. Ils avaient certes entendu ce mot, qui circulait parfois dans la conversation, mais ils n'avaient jamais cherché à en connaître le sens. Les agents islamistes n'étaient pas encore venus exercer leur influence délétère dans leur cité de banlieue. Leur haine s'exprimait par des actes de vandalisme, des paroles menaçantes proférées à l'encontre de n'importe quel passant de type européen. Ils provoquaient des bagarres, lançaient des pierres sur les voitures, ne montrant aucune crainte devant le danger, comme pour faire bien comprendre à leurs victimes qu'ils étaient capables du pire. Les élèves français, les jeunes Algériens les frappaient, volaient leur matériel scolaire, leurs repas de cantine sous le prétexte que les Français ne voulaient pas de notre réussite, qu'ils nous mettaient des bâtons dans les roues, que c'étaient des traîtres. Les autres étaient terrorisés. Ils n'osaient pas se plaindre par peur de nouvelles représailles. Pris dans une pareille tourmente, je me désintéressais des cours. Dans la famille, chacun étant occupé par ses propres études, on ne remarqua pas ma chute dans la violence. Les professeurs tentèrent de me raisonner, mais rien n'y fit. J'étais littéralement envoûté par ces actes répréhensibles. Le masque torturé de nos victimes me grisait. Comment renoncer à un tel pouvoir? La plupart des enseignants n'arrivaient pas à bout des agissements indisciplinés de la bande. Seul le professeur d'histoire et géographie réussissait à maintenir un calme relatif dans sa classe. À l'écoute des élèves, ne désarmant jamais, souriante quand certains esprits commençaient à s'échauffer, cette femme était parvenue à asseoir son autorité en douceur, par le simple pouvoir de sa gentillesse et de sa parole. Il y avait en elle, quand elle parlait, une grâce extraordinaire qui ensorcelait les plus récalcitrants. Un jour qu'elle traitait de la période nazie, l'un de mes compagnons lança des paroles odieuses sur les Juifs. Cachant sa colère autant que son dégoût, elle tenta de lui ouvrir l'esprit en relatant le génocide des Juifs dans toute son ignominie, expliquant combien ces mots pouvaient un jour se retourner contre son propre peuple au point de provoquer un nouveau massacre. La haine engendre la haine, rappela-t-elle. Elle expliqua également en quoi les peuples sont égaux, quels sont les fondements des droits de l'homme, ce que signifie le mot tolérance. Pendant plus d'une demi-heure, elle professa avec une incroyable rigueur, appuyant son argumentation sur des exemples précis. La force de son discours était telle que nous restâmes tous la bouche bée. J'étais subjugué. Nous reçûmes là une immense leçon d'humanisme, réalisant toute l'horreur de l'Holocauste. Mais ce n'est que des années plus tard que j'en saisirai la véritable portée. Quelque chose de bénéfique venait de prendre corps en moi, qui allait longuement mûrir, même alors que je suivais le chemin de la violence. Je me retrouvais pris dans un étau de force contraire. Ma quête d'absolu n'avait pas encore rencontré le souffle me permettant de m'épanouir. Je le sentais sans pouvoir l'expliquer. Les souffrances endurées lors de mon enfance continuaient de m'affecter intérieurement, à tel point que je me plaisais à les reproduire sur les autres. Ma violence me rabaissait davantage, ce qui me procurait un plaisir pervers, cycle infernal du masochisme. Enfin, le lavage de cerveau opéré par mon beau-frère participait à ma dérive. Mon bulletin scolaire trimestriel fut plus que médiocre. Ma mère ne s'en rendit pas compte. Elle était fatiguée, n'avait plus la volonté de surveiller l'éducation de ses enfants. Son esprit était ailleurs, à la recherche de cette paix dont elle avait été privée jusque-là. Les années passaient, elle n'avait pas eu sa part de rêve. Son bonheur avait été sans cesse reporté à des lendemains qui étaient venus trop tard. Il était temps qu'elle prenne soin de sa propre vie. Je me retrouvais livré à moi-même. Un fait nouveau me marqua au point de me précipiter un peu plus sur la mauvaise pente. Alors que nous nous étions dans le quartier où habitent mes amis, soudain le son d'un coup de feu retentit. Sur le sol, un jeune Nord-Africain gisait dans une flaque de sang, le ventre perforé par une balle. Hypnotisé par la vue du cadavre, je me mis à trembler, mon angoisse se mêlant à la peine éprouvée par la perte d'un frère musulman. L'ambulance arriva en quelques instants et repartit avec le corps. Dans le courant de l'après-midi, on apprit que le meurtrier était un Français qui habitait à côté. Le soir, le journal télévisé annonça le drame.
L'assassin prétendait avoir tiré, parce qu'il ne supportait plus d'entendre chahuter les jeunes sous les fenêtres de son domicile. Jugé mentalement atteint, il fut placé en hôpital psychiatrique par la justice. Le traitement expéditif de l'affaire par les autorités provoqua un profond sentiment d'injustice dans l'ensemble de la communauté nord-africaine de Nanterre. Une manifestation de protestation fut organisée. J'y participais, ainsi que les élèves, les professeurs, le directeur du lycée et le maire de Nanterre. Mais cela ne changea rien, l'affaire fut classée. C'est alors que mes 4 compagnons algériens et moi décidâmes de venger cette décision injuste. Nous mènerions cette guerre au nom du jeune frère assassiné, mais aussi au nom des résistants tués pendant la guerre d'Algérie. L'engrenage infernal de la violence s'accélérait. Cette fois-ci, il prenait la forme d'un véritable plan de destruction. Chacun des membres du gang recevait au jour le jour un ordre de mission. Cabine téléphonique, wagon RER, entrepôt, voitures, vitrines de magasins, ainsi de suite. Tout était saccagé avec un soin maniaque. Les murs de la ville étaient recouverts de graffitis injurieux. Chacun cotisait à une caisse interne afin d'acheter le matériel nécessaire. Quant à moi, j'assumais la coordination de l'ensemble des opérations. Je ne sais plus ce qui me poussa personnellement à poursuivre ces actes délictueux. En matière de violence, la logique s'efface bien souvent, laissant les forces obscures s'emparer de l'être. Dans un aveuglement sans nom, je commençais à transformer ce gang anarchique en un mouvement ordonné, structuré, doté d'une stratégie efficace et menant des actions à l'échelle régionale. De la petite délinquance, je prétendais désormais accéder au domaine politique. Notre mouvement prendrait la défense de la cause sacrée. Les victimes ne seraient plus ciblées au hasard, mais selon des critères précis, notamment pour leur haine affichée envers le monde musulman. Il fallait trouver rapidement un sigle, un code secret, des règles de conduite, un financement, établir un manifeste, des objectifs annuels, bref, passer de l'amateurisme au professionnalisme. Grisé par ces actes de violence, j'étais comme un fou, privé de tout repère, ayant perdu le sens des valeurs. J'agissais à l'insu de la famille, n'affichant à aucun moment mon mépris des Français. Pour ma famille, j'étais toujours un adolescent au caractère doux. D'un coup, je pris conscience d'avoir franchi les limites du tolérable. Tout cela conduisait au désastre. Notre haine aveugle nous avait entraînés à nous attaquer à des innocents. Cette guerre que nous menions contre les Français allait ériger ces victimes en martyrs, les obligeant à prendre les armes à leur tour. Le remords déchirait mon âme. Mais comment faire machines arrière? C'était trop tard. Le mal arborait son sourire de fiel. J'étais comme un enfant se débattant au milieu de 16 contradictions. Ne sachant plus comment retrouver le chemin de la normalité, je sombrais dans la détresse. Bizarrement, la honte de ces excès s'empara de notre groupe aussi vite que l'esprit de vengeance l'avait enflammé. Sans presque avoir besoin de nous concerter, nous cessâmes complètement ces activités. Que sont devenus aujourd'hui mes anciens compagnons? Ont-ils réellement pris conscience de la folie où nous avait conduit la haine? Jamais je n'ai recroisé leur route. Notre amitié n'avait reposé que sur de mauvaises bases. Nous avions gâché cette année scolaire. Le désœuvrement me jeta dans une tristesse incroyable. Ma honte était immense. Je ne me nourrissais plus et restais prostré dans ma chambre, redoutant les foudres de l'enfer. J'étais en proie à des vertiges. Des spasmes me soulevaient le cœur jusqu'à me faire vomir. La nuit, je sombrais dans d'abominables cauchemars, desquels je m'éveillais en sursaut, haletant et couvert de sueur. Dans les cités environnantes, la délinquance triomphait. Démantèlement des familles, échecs scolaires, drogue, chômage, désœuvrement. Pour des milliers d'adolescents, l'horizon se chargeait de nuages noirs. Les aînés montraient le mauvais exemple aux plus jeunes. Le quotidien baignait dans l'injure. La misère du langage pour seul mode d'expression reflétait les sensibilités incomprises. L'État laissait la situation pourrir. Du pain béni pour les réseaux islamistes. Tous ces jeunes viendraient bientôt grossir les rangs des guerriers islamistes. La haine des banlieues se répandrait jusqu'aux portes de la capitale. Et la France tremblerait de cette délinquance sans limite que rien ne pouvait endiguer sauf l'islamisme. Un islamisme plus organisé et plus dangereux parce qu'il dirigeait une délinquance sacrée et réfléchie. La fatigue de ma mère s'aggravait. Son nouveau mari agonisait à l'hôpital. J'avais changé, mais personne ne s'en rendait compte ni ne soupçonnait le drame de ma dérive. Comme souvent dans les familles, les tragédies se déroulent sous leur nez, mais elles ne les voient pas. Je devais supporter le poids de ma propre vie, ce qui me rendait moins lucide à l'égard du monde extérieur. Depuis la mort de ce jeune Marocain, je ne pouvais plus regarder les Français comme avant. Déjà, j'avais commencé à regarder que leur côté négatif.
J'étais devenu attentif à tous les mots, les gestes, les comportements qui pouvaient contenir du racisme envers les Arabes, et surtout l'islam. Au début, je voyais aussi le racisme des musulmans envers les Français. Mais après ce crime, je ne voyais plus que le racisme des Français envers les musulmans. Il suffisait d'un simple regard, d'un geste ou d'un mot de la part d'un Français, et c'était pour moi un acte raciste. Je suis devenu parano et hyper susceptible, et j'ai commencé à penser que ma place n'était plus en France. Je ne m'intéressais plus à mes études, surtout avec mes résultats médiocres et sans aucune surveillance familiale. Parfois, je n'allais même pas à l'école. Je me retrouvais alors seul à errer dans Paris. Paris et le christianisme. Durant l'année scolaire 1982 et 1983, étant donné que personne ne me demandait où j'étais, ni ce que je faisais, je commençais véritablement à découvrir Paris. J'avais une carte orange de 4 zones, ce qui me permettait de me déplacer partout, et je pouvais arpenter les rues et contempler les monuments du matin au soir si ça me chantait. J'explorais d'abord le quartier de la Butte Montmartre, la place du Tertre, l'Esplanade. J'aimais bien aussi m'immiscer dans l'église du Sacré-Cœur, où je m'émerveillais de la beauté des vitraux bleus et or, qui me rappelaient les ailes des oiseaux géants de mes rêves d'enfant. Un jour, je bifurquai dans la rue des Martyrs, descendis en direction de l'Opéra, longeai le Louvre, traversai la Seine et m'arrêtai un grand moment pour regarder les bateaux face à l'île Saint-Louis. Ensuite, je gagnai le quartier Saint-Germain où je fus surpris de voir autant de librairies. Je compulsais de nombreux livres, mesurant avec effarement l'étendue du savoir humain. Philosophie, anthropologie, sociologie, littérature, droit, marketing, sciences occultes, management, tant de domaines aussi spécialisés que variés. À quoi servait tout ce savoir? Était-ce à des fins de domination? L'homme occidental ne priait pas, il courait en tous sens, maîtrisait des taux d'intérêt, parlait de guerre économique, créait des richesses matérielles, du confort, des loisirs, et semblait toujours insatisfait. Vers quel idéal tendait-il? Tout cela restait confus dans mon esprit, en proie à la contradiction. J'affectionnais particulièrement le quartier du centre Georges Pompidou, et j'en fis mon quartier général. Un après-midi, je vis un regroupement de personnes sur l'esplanade du musée Beaubourg. Il s'agissait de chrétiens qui se dénommaient les enfants du Christ. L'un d'eux, les cheveux longs, le visage exalté, prêchait avec une fougue exemplaire. Ses mains ne cessaient de tracer des mouvements pleins de sa passion religieuse. Le mysticisme se réveilla brutalement au fond de moi. En fait, tout ce qui touchait à la spiritualité me transportait immédiatement. Rien d'autre ne m'intéressait vraiment. Mes rêves et mes regards finissaient tôt ou tard par fondre dans l'idée de Dieu. Fasciné par les paroles de ce jeune homme, je me décidai à lui parler. Et bientôt nous nous repliâmes dans un café, afin de poursuivre notre discussion. « Je ne vois pas de gens prier autour de moi », fis-je observer. « Les chrétiens ont-ils perdu la foi ? Les gens sont occupés par les problèmes de la vie quotidienne, » rétorqua le jeune homme. « Ils vivent loin des principes d'amour et de respect du prochain qui sont le seul chemin conduisant au bonheur. Ils ne voient pas que la parole de Jésus est la réponse à tous leurs maux. À vrai dire, ils sont perdus dans un univers de doute. Amour et respect de son prochain sont aussi à la base de l'islam. Bien sûr, car nos deux religions proviennent de l'Ancien Testament qui pose l'amour comme vérité universelle. Chaque homme cherche Dieu à sa façon, les formes de croyance sont multiples, mais leur but est identique. Fusionner avec le ciel, c'est-à-dire aimer à l'infini. La variété des cultes atteste de la richesse de l'homme. Cette richesse est à l'image de Dieu. Alors pourquoi les chrétiens ont-ils autrefois combattu les musulmans? Parce que le mal existe et qu'il est indissociable de la vérité. Le mal est un miroir, un outil. Dieu nous laisse libres de choisir nos actes, car l'homme doit trouver lui-même la voie de la rémission à travers son combat contre le mal. Les croisades répondaient à une ambition politique, économique. C'est encore le mal qui a agi en cultivant chez l'homme le goût du pouvoir. Cela fait partie de l'épreuve qu'il nous faudra un jour surmonter. Dans l'islam, il y a aussi aujourd'hui cette volonté de domination. C'est pourquoi je prêche le rapprochement de tous les croyants humanistes. La conversation dura jusqu'en fin d'après-midi pour se renouveler les samedis suivants. J'en sortais toujours bouleversé, l'imagination enflammée. À l'issue de ces entretiens, je révisais mon jugement sur les chrétiens et les Français. Ce fut à cette période que j'entrepris la lecture de la Bible et des évangiles. L'histoire des religions devint ma passion. Je m'intéressais au judaïsme, au bouddhisme. Mes lectures m'amenèrent à reconnaître que l'islam n'avait pas le monopole de la vérité, contrairement à ceux qu'on m'avait toujours dit. Loin de vouloir abandonner l'islam,
Je tentais de mettre en évidence les points communs ou divergents entre les différentes religions sans les soumettre à un quelconque ordre de préférence. J'ai retenu dès lors que le mot Dieu est un mot général, que chaque croyance a son Dieu, et qu'Allah est le Dieu que les musulmans veulent l'imposer au monde. À Noël 1982, je dépassais un sérieux tabou. J'assistais à la messe chrétienne. La ferveur des chants et du prêche m'envahit comme une vague déferlante. Mais quand bien même je ressentais un grand bonheur au contact de cette pratique religieuse, je décidai de la mettre de côté pour l'instant, jugeant opportun de préserver avant tout mes racines. Car je pensais qu'un individu sans racines est un homme mort. Ce qui me plaisait le plus chez les chrétiens que je fréquentais, c'était d'un côté la chaleur humaine, de l'autre la foi. Chez eux, je ressentais de façon toute particulière cette foi envers un Dieu de tendresse et de pardon que m'avait inculqué ma grand-mère. Cette tendresse divine, ce pardon, j'en aurais eu tant besoin dans cette période. Ce fut pour moi une révélation, pas au point de me convertir au christianisme, mais j'eus au moins cette révélation spirituelle d'un Dieu d'amour, notion inconnue dans l'islam sunnite. Car je l'affirme encore aujourd'hui après toutes ces années, je n'ai jamais détecté une once de spiritualité dans l'islam sunnite, sinon dans celui de ma grand-mère, hérité de lointaines traditions ayant peu de rapport avec l'islam orthodoxe. Ce groupe de chrétiens, les enfants du Christ, je ne sais pas si c'était une secte ou un simple groupe, puisque mes relations avec eux étaient des relations personnelles avec quelques-uns de leurs membres. Mais je n'ai ressenti chez eux aucun racisme. Au contraire, j'ai senti un humanisme très élevé, l'amour de l'être humain et une forte spiritualité tournée vers Dieu. Et je dois dire que leur fréquentation m'a permis de ne pas sombrer dans la délinquance et de garder mes distances avec le groupe algérien, auquel je restais lié d'amitié. J'ai même cherché à les calmer, à leur parler de l'islam et de ses principes de tolérance selon ceux que je croyais avant. Malgré leur esprit de rébellion quand je leur en ai parlé, ils ont montré un grand respect, comme à une chose sacrée qu'il ne faut ni toucher ni discuter. Ils se sentaient pécheurs et espéraient trouver un jour le chemin de la paix. Découverte du chiisme. Je n'en avais jamais fini d'explorer Paris. Un samedi que je traversais le quartier de Barbès, j'entendis une clameur qui montait du boulevard Magenta. Il me sembla reconnaître des paroles en arabe. Je fis quelques pas, tournai et m'arrêtai stupéfait. En face de moi, une foule de religieux musulmans criait à l'unisson « Allah Akbar ». Dieu est grand. Khomeini a remporté la victoire de l'islam. Il est notre chef. Mort au despote. Sur le devant de la manifestation, il y avait des femmes vêtues d'étoffes noires. Leur démarche souple exprimait la grâce d'un mysticisme grandiose. J'étais sous le charme. Il se dégageait de ces religieux une émotion spirituelle d'une grande intensité. Jamais je n'avais connu une telle force auparavant. En plus de leur ferveur mystique, un lien fraternel semblait les souder. Leur timbre puissant enivrait mon âme. Les passants ne pouvaient s'empêcher de regarder défiler les religieux. Ils étaient intrigués, agacés, mais finalement ils s'arrêtaient un long moment, incapables de prononcer un mot. Après tous les doutes qui avaient empoisonné ma vie, je sentis un sentiment de bien-être à la vue de ces croyants. On eût dit qu'ils m'appelaient à les rejoindre. Je venais enfin de trouver ce que j'avais toujours cherché, une évidence, une tranquillité, une sorte de paradis sur terre. Voyant que je m'apprêtais à suivre leur marche, un jeune manifestant se détacha de son groupe et m'aborda. « Pardonnez-moi, dit-il, êtes-vous musulman ?»« Oui, fis-je timidement. » « Accepteriez-vous de signer une pétition contre la guerre que Saddam Hussein livre à l'Iran et à son peuple? C'est un criminel qui gaspille le sang des musulmans. En quoi ma signature vous servira-t-elle? Plus nous aurons de signatures, mieux nous pourrons faire pression sur l'opinion internationale et faire cesser cette guerre. Bien, alors je serais heureux de participer à votre mouvement. En acceptant de m'unir à cette cause, je ne me doutais pas que j'étais en train d'accomplir le souhait de ma sœur et de mon beau-frère. Cette rencontre allait en effet avoir des conséquences dramatiques. Le manifestant était algérien. Je marchais à ses côtés, fier de partager son combat. Durant le parcours, le défilé s'arrêta devant une synagogue. Les manifestants se mirent à lancer des paroles antisémites, puis à citer des versets du Coran. On s'accrocha tous au bras de l'autre afin d'avancer d'un seul pas et crier ensemble des slogans, comme « Khaïbar, Khaïbar i Yahoud, Jaish Mohamed Soefa Yahoud ». La bataille de Khaïbar a été menée au temps de Mohamed par l'armée musulmane contre les Juifs. Les Juifs vaincus furent réduits au servage, et cela devint le symbole de la victoire musulmane sur les Juifs. À la fin de la manifestation, mon recruteur algérien me retint gentiment. « Est-ce que ça t'intéresserait de venir visiter notre centre culturel ?»« Oh oui,
répondis-je avec enthousiasme, signant ainsi sans le savoir mon adhésion à l'islam politique chiite. Au milieu du hall d'accueil du centre culturel iranien El Kanoun, un immense portrait de Khomeini semblait irradier la pièce d'une onde magique. Sa barbe blanche et ses yeux perçants imposaient le respect. L'Algérien me fit monter au premier étage, où une trentaine de personnes conversaient en petits groupes. L'un d'eux me jeta un regard suspicieux. Il me fixa un court instant de manière tenace, au point que je dus baisser les yeux. L'atmosphère du lieu était étrange derrière l'ambiance spirituelle qui planait toujours. On me proposa de regarder un film sur la révolution iranienne. La lumière s'éteignit, et l'image de Khomeini jaillit sur l'écran. Bientôt, la fièvre mystique s'empara de moi. Mes mains tremblaient. J'avais chaud et froid en même temps. Sur l'écran, on voyait la foule des fidèles brandir le poing, marcher dans les rues de Téhéran en scandant la victoire de leur chef spirituel. Le portrait du Shah brûlait sous les cris des croyants. Le peuple était enfin libéré de la dictature monarchiste dirigée en sous-main par les pays occidentaux. Le peuple allait vivre dans la volonté d'Allah, connaître le bonheur sur terre. Les écoles religieuses s'organisaient. La nouvelle société se mettait en marche. Comme la plupart des films de propagande, ce document entendait réveiller les formes de patriotisme primaire, à ceci près qu'il s'agissait d'un patriotisme religieux. La panoplie de l'imagerie lyrique était déployée de manière à toucher la fibre sensible du spectateur. En 1 heure, je vécus des siècles de ferveur religieuse. J'étais en transe. Quand ce fut l'heure de la prière, les croyants se dirigèrent vers la salle d'eau pour les ablutions. Je remarquai que les rituels des ablutions et de la prière étaient différents de ce que j'avais connu jusqu'ici. « Quelle est cette façon de pratiquer la prière ?» demandai-je. « Tu sais qu'il y a 2 doctrines dans l'islam, » me répondit-on. L'une sunnite, qui est répandue dans les régions d'Afrique du Nord et la majorité des pays musulmans, l'autre chiite, qui se trouve principalement en Iran et dans certains pays du Moyen-Orient. Nous suivons la tradition chiite. On me demanda ensuite de me présenter. Restant sur ma réserve, je racontai l'histoire de ma famille en édulcorant certains faits, notamment les activités de mon beau-frère. J'exposais également mes idées, mes projets, comment j'envisageais l'avenir, insistant sur mon ambition de participer à la construction d'une société juste, spirituelle, mais aussi soucieuse de maintenir la paix entre les peuples. Excepté mon pacifisme naïf qui provoqua quelques sourires ironiques dans l'assemblée, ma profession de foi ne fut pas pour déplaire à mes interlocuteurs. Mon admission au centre fut acceptée d'un commun accord. Les religieux me souhaitèrent tous la bienvenue parmi eux, en tant que frères, et m'invitèrent à partager leur dîner. On s'assit sur le sol en lino pour prendre le repas. L'ambiance était joyeuse, sans s'écarter d'un esprit de rigueur et de sérieux qui semblait être leur devise commune. Je fus appelé à les rejoindre au centre le samedi matin suivant à 10 heures. En rentrant à la maison, j'exultais de bonheur. J'avais trouvé une deuxième famille où je pouvais m'exprimer librement, entouré de mes frères musulmans. « Qu'as-tu, mon fils, pour être aussi excité ?» me demanda ma mère. « Je suis simplement heureux comme un oiseau qui vole dans le ciel bleu. »« C'est étrange. Ton attitude me rappelle celle de ta sœur avant son mariage. »« Sois rassurée, maman. Je suis un homme libre, et je le resterai toujours. Elle m'a dit aussi la même chose, et tu sais jusqu'où elle est allée. Oui. Mais moi, je ne suis pas comme elle. Je ne vous impose rien. Heureusement, dit-elle. On sait jusqu'où cette folie nous a conduits. Le samedi suivant, je me rendis au centre culturel iranien bien avant l'heure prévue. Je dus faire les 100 pas dans la rue par peur, en arrivant à l'avance, de montrer à mes nouveaux compagnons mon manque de sérénité. Dans les premiers temps, je fus chargé de préparer les banderoles pour les manifestations contre la guerre menée à l'Iran par Saddam Hussein. Tout en travaillant, je m'entretenais avec mon interlocuteur algérien. Ces discussions me firent mesurer le fossé qui existe entre les sunnites et les chiites, s'agissant de leur approche de la révolution islamiste. Du point de vue chiite, voici comment se comporte un islamiste sunnite. Une fois la pratique et l'apprentissage religieux assimilés, il s'engage dans le combat pour convaincre les impies de rejoindre sa foi. Pour ce faire, il utilise un langage indirect, l'attaque n'étant jamais frontale. Les membres de la famille constituent les premières cibles, tout élément rebelle étant écarté. Ensuite, le cercle s'élargit aux voisins, aux amis, et remonte ainsi jusqu'aux élus régionaux puis nationaux. Enfin aux représentants de l'État et à son chef suprême. La guerre à l'échelle internationale peut alors avoir lieu. L'islamisme sunnite part donc de l'individu pour atteindre l'État. Une fois devenu majoritaire, il impose ses règles soit par les élections, soit par la force si on le refuse.
Cette méthode était en effet celle qu'employait mon beau-frère. Soudain, mon passé familial s'éclairait d'un jour nouveau. La démarche des chiites en la matière est inverse. Ce sont les États ennemis qui font d'abord l'objet d'attaques incessantes, à savoir les États-Unis, Israël et les pays européens. L'action politique est dominante. Tous les moyens humains, stratégiques, militaires, économiques, etc. doivent être employés en vue de les anéantir de l'intérieur. Au quotidien, le révolutionnaire chiite a pour mission de convaincre son entourage de la faillite politique et économique des dirigeants du pays, puis de former de nouveaux combattants sur le terrain, lesquels reproduiront le même procédé selon le principe du système pyramidal. Il s'agit ici d'une guerre essentiellement idéologique, visant à créer un courant d'opinion contestataire à l'intérieur des pays jusqu'au renversement des États. Le religieux n'apparaît en aucun cas lors de cette première phase. Persuadé de la puissance politique du chiisme, le révolutionnaire peut alors entreprendre de convertir à cette doctrine des éléments sunnites. Le religieux entre alors en action, sans pour autant chercher à imposer aux futurs convertis la pratique du culte, telle la prière, le carême, etc. Celui-ci peut même continuer de vivre sa foi comme bon lui semble. L'outil politique constitue donc la grande arme des révolutionnaires chiites. Cette méthode chiite de se concentrer sur l'ennemi commun et de se fixer d'emblée une cible politique à faire tomber, tout le monde participant à l'action, croyant et non-croyant, pratiquant et non-pratiquant. Cela me rappela la révolution iranienne, où l'on voyait participer des femmes voilées et non voilées, des chrétiens, des juifs, des musulmans islamistes et communistes, tous contre le Shah d'Iran. Pour le chiite, faire tomber la tête, c'est la première chose à faire. Le reste vient ensuite progressivement, selon un plan précis. Cela évoque ce qu'il se passe aujourd'hui dans le monde arabo-musulman, où on a l'impression d'assister à de mini-révolutions islamiques, comme en Tunisie. Certes, ni la situation ni le temps ne permettent de rééditer l'exemple iranien, mais le but n'est-il pas le même? Arriver à instaurer des États islamiques par une autre tactique que les élections. Quelle tristesse de voir des pays qui se disent libres, des partis politiques progressistes et des associations humanitaires croire à un islam de liberté. En écoutant les camarades chiites, je découvrais une nouvelle perspective. Dans sa complexité, le schisme répondait à ce dont j'avais toujours rêvé, tant sur le plan politique que religieux, unifier l'humanité au-delà de ses contradictions. Au fil de ces conversations, je m'imprégnais un peu plus de cette idée. Je ne percevais pas encore les intentions réelles des défenseurs de cette doctrine qui convoitent au final le pouvoir mondial. Parfois j'avais un sursaut de lucidité et je reprenais quelques distances. Mais la force de persuasion de mes interlocuteurs me ramenait toujours dans leur rang. J'étais pris dans la nasse de l'islam politique, comme je devais m'en rendre compte par la suite. Ma conversion au schisme. Le soir après la classe, je me rendais régulièrement au centre culturel iranien, et les week-ends aussi. Au début, mon frère cadet m'accompagnait volontiers, mais ces réunions l'ennuyèrent vite. Cette période me permit de former ma pensée politique. Au contact de mes nouveaux frères, j'affûtais mes arguments, enrichissais mon vocabulaire, lisais de nombreux ouvrages, au point que je disposais bientôt de tout l'arsenal de la rhétorique révolutionnaire. Un jour, j'accrochai dans ma chambre une affiche de Khomeini. À son réveil, mon grand frère qui dormait dans la même chambre crut voir le diable en personne au-dessus de son lit. Il trouvait la tête du religieux horrible, au point d'en faire des cauchemars. L'affiche resta cependant à sa place. J'étais attiré par ce chef spirituel, même si je ne suivais en rien les pratiques religieuses qu'il préconisait. Cela peut paraître paradoxal, mais une part de ma conscience refusait de se soumettre, d'instinct. J'étais à la fois curieux et méfiant. Ces deux tendances s'opposaient continuellement en moi, me plongeant parfois dans un profond désarroi. À vrai dire, je ne répondais peut-être pas aux critères du parfait pratiquant tel que l'entendaient mes compagnons chiites, mais la pratique religieuse passait au second plan chez eux. Cela dura plus que 6 mois, une formation intensive, lecture, vidéo, audio, sans oublier les discours et les discussions privées pour bien m'informer, et en premier lieu politiquement. Peu importe qu'on soit chiite ou pas, qu'on fasse sa prière ou pas, qu'une femme porte le voile ou pas. L'important, c'était de faire partie de la Oumma islamique contre tout ce qui était Occident et sionisme. Pendant toute l'année scolaire 1982 et 1983, je fus dirigé et formé corps et âme vers un seul but, la haine de l'Occident et la promotion de la nation islamique. Au début de l'été 1983, les manifestations pro-Khomeini se déroulaient dans un climat tendu. La police surveillait de près les activités du centre culturel iranien et intervenait la plupart du temps pour disperser les manifestants. Cela ne changea rien à mes habitudes.
Un jour où je m'étais installé à la bibliothèque au premier étage du centre, je fis la connaissance d'un jeune Tunisien du Sud. La discussion s'engagea très vite avec lui, comme si nous nous connaissions, ou plutôt comme si lui-même connaissait déjà certaines choses sur moi, ce qui m'a fait penser depuis que mon ami algérien était l'initiateur de cette rencontre. « Pourquoi vis-tu à Paris, Karim ?»« Bah, c'est une longue histoire. Je suis venu d'abord faire examiner mon bras malade par un spécialiste. »« De quoi souffres-tu ?»« D'une fracture. J'ai été opéré 2 fois à l'hôpital d'Argenteuil, sans succès. Comme tu peux le constater, mon bras ne se déplie pas complètement. Cela te gêne-t-il pour accomplir les tâches courantes ? Non, pas vraiment. Je me suis habitué. Mais pourquoi cette question ? Je suis toujours soucieux de la santé de mes frères. Parle-moi de ta famille. Nous sommes une famille tunisoise de 9 enfants. J'habite dans une cité en banlieue avec ma mère et mes frères. Mon père vit à Tunis dans le quartier de l'Ariana. Une de mes sœurs est l'épouse d'un dirigeant du mouvement islamiste Ennahda, plus connu auparavant sous le sigle MTI ou El Ittija El Islami. Les autorités l'ont emprisonné. Je crois qu'il doit être bientôt libéré. Ah, c'est intéressant. Tu es proche de ton beau-frère ? Disons que certains aspects de son caractère me déplaisent fortement. Lesquels ? Sa vision de la religion n'est pas tout à fait la mienne. Ton beau-frère est sunnite, je suppose. C'est sans doute pour cette raison que tu ne peux pas totalement épouser ses idées. C'est juste. De plus, je crains qu'il ne soit pas une personne fiable. Seul le pouvoir compte à ses yeux. Je vois, fit mon interlocuteur d'un air songeur. Mais tu dois tout de même garder le contact avec lui. Dis-moi à présent quels sont tes projets d'avenir. Construire un monde meilleur. Tu es donc un frère. Tu sais, moi aussi, je faisais partie de mouvements islamiques tunisiens. Ah bon ? Et là, tu n'en fais plus partie ? Non. Maintenant, je suis chiite, conclut le jeune homme. Justement, j'aimerais bien savoir comment devenir chiite parce que, franchement, jusqu'à maintenant, j'ai lu beaucoup sur leurs idées et ça me plaît. Il me semble que le chiisme est le vrai islam. Chaque chose en son temps, mon frère. Si tu veux, je vais m'occuper de toi personnellement. Avec mon nouvel ami tunisien, nous nous rencontrâmes plusieurs fois de suite au même endroit. Mais bien vite, il me conseilla de déserter définitivement le centre culturel iranien, qui était sous la surveillance étroite de la police française. Cette mise en garde était fondée car quelques jours plus tard, la police expulsa les religieux iraniens et ferma le centre. Cela prouvait que ce jeune ami possédait des informations de première main. Désormais, nous nous retrouvâmes soit au quartier Beaubourg, soit aux Champs-Élysées. Il me fournissait la documentation et les livres dont j'avais besoin pour bien comprendre le schisme et me convertir. En réalité, il appartenait au réseau islamiste dans lequel il était notamment chargé du recrutement. Sans le savoir, je figurais sur la liste des futurs agents de cette organisation. Mon lien familial avec un grand dirigeant du MTI intéressait au plus haut point les dirigeants du réseau islamiste basé en Iran. Par ce biais, ils voyaient un moyen d'infiltrer les islamistes tunisiens en place, alors que la Tunisie constituait une plaque tournante dans la stratégie du réseau islamique international. Au fil des jours, l'amitié entre nous se confirma. Ce jeune Tunisien faisait preuve d'un grand sens de l'organisation et d'une grande rapidité de décision. L'heure et le lieu de nos rendez-vous étaient décidés au dernier moment et changeaient chaque fois. Quand nous marchions ensemble dans la rue, il préférait marcher pour discuter parce que, selon lui, la marche attirait moins l'attention. Il s'arrêtait fréquemment devant une vitrine de magasin pour vérifier qu'on ne nous suivait pas. Il vivait dans une chambre de bonne qu'il partageait avec 2 autres Tunisiens qui faisaient partie du MTI et qui ignoraient qu'il était devenu chiite. Il m'avait demandé de ne jamais mentionner ce fait. Nos discussions portèrent souvent sur ceux qui opposent sunnites et chiites. Mon ami usa d'une grande finesse pour m'amener à adhérer à la doctrine chiite, l'art consistant à ce que la demande vienne de moi. Au bout de quelques semaines, je me prononçais clairement en faveur de la doctrine chiite, convaincu que celle-ci correspondait à mes convictions profondes. Mon ami tunisien avait remporté une première victoire. Le plus dur était fait. Restait à me persuader de suivre une formation spéciale en Iran pour accéder au statut d'agent du réseau islamiste international. Selon mon ami, un bon chiite se devait de connaître les noms des 12 imams descendants de l'imam Hussein, fils d'Ali et de son épouse Fatma. Ceux-là seuls peuvent perpétuer la parole d'Allah, car il n'y a d'Allah qu'Allah, et Mohammed est son prophète. Le 12e imam, Mehdi, disparu dans une grotte en Irak, devait revenir parmi les hommes pour sauver l'humanité. Pour moi, il s'agissait d'une découverte de taille. À partir de ce jour, je me mis à étudier en profondeur les bases de la doctrine chiite à son insu de mon instructeur. Mes résultats scolaires furent médiocres cette année-là. Je ne redoublais pas.
mais n'eus pas non plus mon brevet pour continuer mes études jusqu'au bac. J'étais donc obligé de m'orienter, contre mon gré, vers une filière technique. Cela me mortifia et me découragea de continuer. Ma mère n'en fut pas contrariée, au contraire. Ça me permettrait d'apprendre un métier, de trouver un travail et de construire mon avenir plus vite, me dit-elle. Je fus donc inscrit pour la rentrée de septembre 1983, dans un lycée professionnel, section électronique. Mais je commençais à ne plus voir mon avenir dans un métier. Je me voyais plutôt devenir un soldat d'Allah. Si tu savais combien l'électronique m'ennuie, confiai-je au jeune Tunisien, ces études professionnelles ne m'apporteront rien. Ce n'est pas de cette façon que je vais accomplir mes projets. Je dois réagir rapidement. Que voudrais-tu faire au juste? Tu le sais aussi bien que moi. Sois patient, l'horizon devrait bientôt s'éclaircir. Mon ami avait évidemment une idée en tête. En juillet, mon grand frère quitta la maison pour vivre avec sa petite amie. Le reste de la famille partit en vacances à Tunis, et je me retrouvais seul à Paris. Comme j'étais seul, j'invitai le jeune Tunisien à loger chez moi. Plusieurs jours paisibles passèrent, qui nous permirent de resserrer nos liens autour de la doctrine chiite, puis nous organisâmes une première réunion. Le quartier étant discret, la maison pouvait servir de lieu de rencontre entre chiites. On organisa plusieurs réunions la semaine suivante. Hélas, cela dérangea les voisins, et surtout les propriétaires. Un soir, nous étions en train de dîner tous les deux quand quelqu'un frappa à la porte. « Qui est là ?» demandai-je. « La propriétaire. Voulez-vous ouvrir, je vous prie ?» Mon ami se dissimula derrière la cloison pendant que j'ouvrais la porte. La propriétaire, une femme de 40 ans toujours bien habillée, trépignait sur le perron, un homme à ses côtés. L'homme, un véritable Hercule, était son nouveau prince charmant. « Alors, jeune homme, lança-t-il, c'est vous qui collectionnez les affiches de Khomeini ? Comment le savez-vous ? Répondis-je, outré. Écoutez, intervint la dame, je vous demande de vider les lieux sur le champ. Prenez vos affaires et partez. Comment ça? Pour quel motif? L'homme s'avança d'un air menaçant. Il se trouvait en travers de la porte, prêt à bondir à l'intérieur de l'appartement. Ne discutez pas. Je refuse de partir, criai-je. Nous verrons ça au retour de ma mère. L'homme commençait à me pousser quand le jeune Tunisien jaillit pour l'en empêcher. L'assaillant recula, mais il sortit de sa veste un revolver qu'il pointa vers nous. « Elle vous a dit de partir, c'est clair ?» tonna-t-il. C'était la première fois que je voyais une arme à feu pointée sur moi, mais je n'éprouvais aucune peur tant j'étais grisé par la colère. « Pas question, criai-je, nous sommes ici chez nous. »« Très bien, » dit mon ami tunisien en levant les mains. « Allons, Karim, reprends tes esprits, on va partir. » Nous nous retrouvâmes dans la rue, où je laissais exploser ma rage et jurais de me venger. « La France est un pays malade, il faut faire quelque chose. »« Calme-toi, crier ne sert à rien, » rétorqua mon ami. « Tu dois apprendre à te maîtriser, sans quoi tu cours au-devant de grands dangers. Je ne supporte pas l'injustice. » Il me prit alors par le bras et me regarda dans les yeux. « Tu veux faire quelque chose? Eh bien, voilà ce que je te propose. Je suis en rapport avec les responsables d'une école religieuse située près de Téhéran. Tu y recevrais un solide enseignement religieux. Je suis sûr qu'ils seraient heureux de t'accueillir. Je suis partant. Quand pourrais-je partir? Laisse-moi quelques jours et je t'en dirai plus. » C'est ainsi que j'entrais vraiment dans le réseau islamiste, sur un coup de tête. Bien sûr, ça n'aurait pas pu se produire sans les autres événements tragiques qui avaient précédé dans ma vie. Toutefois, il m'avait fallu cet ultime électrochoc pour y parvenir. Mon ami tunisien me laissa dans un jardin public, disant qu'il allait revenir me chercher. L'attente fut interminable, j'attendais, et je me posais des questions. Que faisait-il tout ce temps? Ça faisait des heures que je l'attendais. Je retournai à la maison vérifier si tout était en ordre, et je constatai alors que la propriétaire avait changé les serrures. C'en était trop. J'allais tout droit porter plainte au commissariat le plus proche. La propriétaire et son ami furent convoqués et nièrent en bloc les faits reprochés, y compris la tentative d'intimidation par arme à feu. Prévenu de l'incident, mon frère se présenta au poste de police. D'après le commissaire, la seule alternative était de me placer dans un pensionnat pour mineurs en attendant le retour de ma mère. Quant à la propriétaire et à son ami, ils furent sévèrement blâmés. En cas de récidive, ils seraient passibles de poursuites judiciaires. Je fus agréablement surpris par la loyauté de la police. Je n'arrivais pas à croire qu'elle puisse être en ma faveur. La loi était-elle donc égale pour tous? Dans la voiture qui m'emmenait au pensionnat, l'un des agents me rassura, précisant qu'il interviendrait au moindre écart de la propriétaire. J'installai mes affaires dans ma nouvelle chambre. 2 jours plus tard,
Je demandai au directeur l'autorisation de sortir quelques heures. Celui-ci accepta. Aussitôt, je me rendis à Paris pour rassurer mon grand frère et surtout pour retrouver le jeune Tunisien. Alors, le pressai-je, as-tu des nouvelles pour l'Iran? Quand pourrais-je partir? Il faut attendre encore quelques jours, rétorqua mon ami. Ah, comme je suis heureux, j'ai tellement hâte. Et un peu de patience. Tu sais, la propriétaire avait changé les serrures à la maison. J'ai dû me plaindre auprès de la police. La police? Souffla-t-il, l'air alarmé, en regardant autour de lui. Que s'est-il passé? T'ont-ils posé des questions sur ta famille, tes amis? Non, pas vraiment. Pourquoi ça t'inquiète? La police n'aime pas les musulmans, tu le sais bien. Elle cherche tous les moyens de les chasser du territoire. Une fois qu'elle a obtenu ta confiance et que tu n'es plus sur tes gardes, c'est à ce moment-là qu'elle te piège. Tu comprends? Oui, mais je t'assure que le commissaire s'est montré très aimable à mon égard. Cela confirme ce que je viens de te dire, idiot. Où habites-tu désormais? On m'a placé dans un pensionnat pour mineurs. De mieux en mieux, s'énerva le jeune homme. À présent, la police peut te surveiller tout à son aise. Je t'avais dit de m'attendre et de ne pas bouger. Quand je suis revenu et que je ne t'ai pas trouvé, je me suis dit que tu étais peut-être rentré chez toi. J'attendais que tu me contactes. Tu es vraiment trop méfiant. Eh bien, me voilà. Je suis venu te voir dès que j'ai réglé mes problèmes. N'oublie jamais que les Européens veulent la destruction de l'islam. Derrière eux se cachent les forces du mal qui conspirent pour les dresser contre le peuple musulman. De quoi parles-tu? Tu l'apprendras plus tard. Maintenant, surveille tes gestes et tes paroles, d'accord? Cette conversation me laissa perplexe. Je n'avais pas le sentiment que la police avait eu l'intention de me piéger. Je m'étais comporté normalement, et eux aussi. De plus, les gens du pensionnat s'étaient montrés courtois et ne m'avaient posé aucune question indiscrète. L'attitude de mon ami était curieuse. Je lui rendais visite tous les 2 jours, espérant avoir enfin une réponse positive. Quand partirais-je en Iran? L'accord de l'école religieuse semblait faire l'objet d'une très longue réflexion. Heureusement, la vie au pensionnat était agréable. J'allais souvent à la piscine ou en excursion avec les autres pensionnaires. Le climat était à la camaraderie, au jeu. Et même le 4 août, jour de mes 17 ans, les gens du pensionnat me firent une surprise pour mon anniversaire. La monitrice nous emmena dîner à Paris. Elle nous offrit même des glaces. Nous avons passé une belle soirée avant de rentrer dormir. Dans ce pensionnat, qui hébergeait une jeunesse cosmopolite en exil, toutes les conditions étaient réunies pour une insertion optimum. On apprenait la vie en communauté, on côtoyait d'autres cultures. Bref, je me ressourçais, je vivais des jours heureux, et je retrouvais un équilibre plein de promesses. Puis, la réponse tant attendue arriva. Je devais me préparer à quitter le sol français pour rejoindre en Iran une école religieuse dont le nom me serait révélé ultérieurement. Dernier jour de liberté. Le jour du départ n'était pas encore fixé. J'attendais pour cela les dernières consignes. Fou de joie, je téléphonai à Samira pour lui apprendre l'heureuse nouvelle. Celle-ci m'encouragea à suivre ce chemin qui, selon elle, était la vraie voie menant à Allah. La bénédiction de ma sœur me conforta dans ma décision. Plus rien ne pouvait empêcher ce voyage. Pourtant, devant la proposition du directeur du pensionnat de passer la fin de l'été dans une colonie de vacances de la campagne lyonnaise, je me trouvais pris dans un étau. Il y avait au menu un grand nombre d'activités sportives et culturelles attirantes. Si je refusais, je serais contraint de m'en expliquer, ce qui risquait d'éveiller les soupçons. En revanche, en acceptant, je mettrais en péril mon départ pour l'Iran. J'avais 24 heures pour me décider. Que faire? Mon embarras me rendit nerveux. J'imaginais plusieurs plans d'action, optais pour telle solution, y renonçais. Excédé, je remis mon choix au lendemain. La nuit portant conseil, Allah saurait m'éclairer. Mais au réveil, rien n'était devenu plus évident. J'entrai dans le bureau du directeur sans savoir ce que je dirais. Et je finis par accepter en bredouillant. « Vous êtes bien sûr ?» insista le directeur. Je hochai la tête sans réussir à le regarder. Après quoi, je me rendis chez le Tunisien, qui ne put cacher son irritation. « Comment ça, tu pars à Lyon? Finalement, tu te rétractes? »« Non, non, pas du tout. Je vais à Lyon, mais je reviendrai quand il le faudra. » Écoute-moi bien, Karim. Ton voyage pour l'Iran est enfin prêt. Tu prends l'avion samedi prochain. Tu devras te présenter à mon domicile à 7 heures du matin. Je te donnerai alors ton billet, ainsi que les dernières consignes. Alors, que décides-tu? C'est parfait. Fais-moi confiance. Je serai là samedi prochain à 7 heures précises. Enfin, si Dieu le veut. Soit, je préparais fiévreusement mes affaires.
Je calais mon passeport entre deux piles de vêtements puis le changeais de place, luttant pour contrôler ma nervosité. Je sentais que ma vie basculait. Il me semblait que le moindre geste de travers pouvait entraîner des conséquences fâcheuses pour la suite des événements. Le dimanche, un train nous emmena en direction de Saint-Étienne, moi et une dizaine d'autres garçons. Incapable de fixer mon attention, je parlais peu à mes nouveaux camarades. Je restais dans mon coin, le visage collé à la fenêtre du wagon, le regard perdu sur le paysage. Je ne parvenais pas à me défaire de mon anxiété. Mes pensées fiévreuses se tournaient vers les rues de Téhéran, les visages de ceux qui m'attendèrent là-bas. Les murs de l'école religieuse où j'allais parfaire ma formation à la doctrine chiite. Deviendrais-je un héros? Un grand théologien? L'avenir débordait de mystères. Arrivé à destination, un bus nous conduisit à quelques kilomètres de la ville, en pleine campagne. Au milieu du camp de vacances, il y avait un terrain de football sur lequel les garçons se mirent aussitôt à courir, laissant exploser leur joie. Je commençais à préparer ma fuite, que je fixais dans la nuit du jeudi au vendredi. Les jours suivants, le groupe fit de longues randonnées sous le soleil, agrémentées de pique-niques champêtres. Lors de ces quelques jours, j'appréciais les paysages de la France profonde, celles des forêts, des prairies, des hameaux. Loin de la fureur des grandes villes, il existait donc des familles qui vivaient paisiblement, en osmose avec la terre. Le doute traversait parfois mon esprit au point de me faire hésiter à partir, mais la curiosité restait la plus forte. Le jeudi, dès l'aube, je commençais à tourner en rond comme un lion en cage. Anxieux, j'attendis la tombée de la nuit à l'écart de mes camarades. Finalement, après des heures d'angoisse, je pris la fuite vers 2 heures du matin. La lune à moitié pleine éclairait doucement la route. J'allais d'un pas allègre, plus rien n'avait d'importance. J'étais désormais sûr de ma bonne étoile. À moi, la liberté. 2 heures plus tard, j'abordais un village et m'engageais sur la nationale pour faire du stop. Une camionnette s'arrêta à ma hauteur. Je pris place dans le véhicule, dont le conducteur, un Italien au physique de baroudeur, m'intrigua. J'avais la nette sensation de le connaître. Sans doute mon imagination exacerbée. Après quelques kilomètres, il me déposa à une gare SNCF à la périphérie de Saint-Étienne. Alors que le jour se levait, j'aperçus la voiture du responsable du camp de vacances, sans doute à ma recherche. Prudence. Rien n'était joué. Je rebroussai chemin puis arrivai à une gare de marchandises. Là, un cheminot m'autorisa à grimper dans un wagon jusqu'à Lyon. Je le remerciai vivement. C'était un homme du terroir, petit, rond, plein de bonté. Comprenant que j'étais en fuite, il avait sans doute voulu m'aider à aller au bout de mon expérience. La suite fut un jeu d'enfant, et je frappai à la porte de mon ami tunisien à 5 heures du matin. « Ah, te voilà !» me dit-il. « C'est donc qu'Allah est avec toi. »« Allah est partout !» rétorquai-je, le sourire aux lèvres. « J'ai bien cru que tu ne viendrais pas. Sache que quand je donne ma parole, je l'exécute. » À présent, écoute-moi attentivement. Voilà ton billet d'avion. Le décollage est prévu à 10 heures. Avant ton embarquement, évite de te déplacer dans l'aéroport. Achète un journal français et concentre-toi sur sa lecture. Ne jette pas de regard suspect sur les autres. Tu feras escale à Rome, où tu embarqueras pour Istanbul. Là, tu téléphoneras à l'hôtel Marmara et tu demanderas de ma part un Irakien du nom de Saïd, qui te donnera alors de nouvelles consignes. Voici le numéro de téléphone de l'hôtel. Apprends-le par cœur. J'ai compris. Es-tu sûr d'avoir bien retenu le numéro? Rassure-toi, cher frère. J'ai une mémoire d'éléphant. Je peux retenir plusieurs pages de texte en une seule lecture. C'est un don. Remercie Allah, car ta mémoire sera ta meilleure arme. Quand te reverrai-je? Allah seul le sait. La vie d'un révolutionnaire est sujette à beaucoup d'impondérables. Allez, courage et bonne chance. J'arrivai à l'aéroport Charles de Gaulle et attendis tranquillement l'embarquement, respectant les recommandations de mon ami. En fin de matinée, j'atterris à Rome. Là, profitant de quelques heures de transit, je téléphonai à ma deuxième sœur. « Je suis fier de toi, me dit-elle. Alors, quelle est cette école religieuse que tu vas rejoindre? Elle se trouve à côté de Téhéran, mais je ne peux pas t'en dire plus. Fais bien attention à toi, petit frère. Quand je pense qu'il y a encore quelques années, je te serrais dans mes bras. Tout ça, c'est du passé, ma sœur. Maintenant, il faut envisager l'avenir avec un nouveau regard. Réfléchis à tes actes, car je ne suis pas certain que tu sois sur la bonne voie. Tu me blesses, dit-elle. Écoute, toute la famille sait que tu es en fuite. Notre mère est très inquiète. Je vais la rassurer, lui dire que tu es parti en voyage et que tout va bien. Je t'embrasse, ma sœur. Moi aussi, qu'Allah soit avec toi. La route vers la Turquie.
Istanbul, l'ancienne Constantinople, Byzance la magnifique, la mosquée Suleymanie, le croissant des passions religieuses. J'exultais lorsque l'avion atterrit sur cette terre au passé incomparable. J'avais 17 ans et, tournant le dos à mes contradictions, j'avais tout abandonné pour vivre la belle aventure. Je tutoyais mon rêve. Dehors, la chaleur était accablante, mais au lieu d'appeler l'hôtel Marmara, je décidai de m'y rendre à pied afin de repérer les lieux. Ce fut une très longue marche. L'hôtel était luxueux. Je n'imaginais pas que mon contact puisse habiter un pareil endroit. Étrange. Je me faufilai à l'intérieur du bâtiment et demandai Saïd, l'Irakien. La réceptionniste m'affirma qu'elle ne connaissait pas cette personne, qu'il s'agissait probablement d'une erreur. Ma confusion me rendit nerveux. J'insistais, au point de créer presque un scandale. C'est alors qu'un autre réceptionniste m'informa qu'il existait un second hôtel du même nom situé dans le vieux quartier d'Istanbul, près de la mosquée bleue. Je ressortis, rouge de honte. Je m'étais effectivement trompé d'adresse, et ma maladresse aurait pu faire tout capoter. Je venais de débarquer dans un monde qui m'était étranger, je m'en rendais subitement compte. Je me laissais un long moment porter par la foule, désorienté et indécis. Le soir tombait. Je passais la nuit dans un parc public. À mon réveil, je retournais à l'aéroport d'où je téléphonais à mon contact. « Bonjour, je m'appelle Karim. Je viens de la part d'un Tunisien à Paris. »« Très bien. Vous n'avez rencontré aucune difficulté ?»« Non, tout va bien. Assurez-vous que vous n'êtes pas suivi et rappelez-moi dans 1 heure d'une autre cabine. » L'Irakien raccrocha. J'étais un peu abasourdi. Je m'attendais à un accueil plus chaleureux. L'islam avait-il tant d'ennemis? Je regardai autour de moi, fis quelques pas, tâchant de surprendre d'éventuels espions. Comment les reconnaître, dans cette foule immense? Les quelques touristes européens transpirant comme des malheureux, le visage congestionné, semblaient uniquement occupés à trouver un taxi, à récupérer leurs bagages ou à examiner le plan de la ville. L'heure écoulée, je téléphonai à nouveau. « Tout est normal, s'enquit l'Irakien. « Oui, je crois. »« Vous croyez, ou vous êtes sûr? Enfin, comment voulez-vous que je puisse vous l'affirmer? Gardez votre calme, jeune homme, et restez là où vous êtes. Nous avons votre signalement. Quelqu'un va venir vous chercher. » 2 heures plus tard, un homme m'aborda. Il était petit, les dents cariées, son œil gauche partait de travers. Bref, on avait envie de lui donner l'aumône. « Suivez-moi », me dit-il. À la sortie de l'aéroport, nous montâmes dans un taxi dont le chauffeur semblait connaître mon mystérieux accompagnateur. Nous sillonnâmes la ville. L'homme à mes côtés restait de marbre. Un peu vexé par cet accueil glacial, je ne décrochais pas mon regard de la vitre. Ma mauvaise humeur m'empêchait même de profiter pleinement du spectacle de la rue. Le taxi s'arrêta devant une station de bus. Un individu au regard de braise habillé à l'européenne s'approcha de nous. « Vous êtes Karim, je suppose, » dit l'inconnu. « Oui. Mais quel accueil, dites-moi. Ne soyez pas froissés, c'est la procédure habituelle. Nous sommes sur nos gardes en permanence, notamment en Turquie, pays vendu à l'Occident et ennemi indirect de la révolution islamique. La révolution religieuse conduite par notre grand imam Khomeini a bouleversé leurs plans dans la région et les services de renseignement occidentaux nous traquent. Voilà pourquoi. » Il me semblait reconnaître la voix de l'Irakien. « Qui êtes-vous » lui demandai-je. « Ça n'a aucune importance. Qui me dit que vous n'êtes pas un imposteur? Félicitations, je vois que vous avez de bons réflexes. » Mes lèvres esquissèrent un sourire mitigé. Je regrettais un peu mon attitude agressive. Seul, sans ami véritable, je ne pouvais pas me passer de l'aide de mes interlocuteurs. Je n'étais pas au bout de mes peines. « Vous rêvez, Karim » me lança l'inconnu. « Non, je vous écoute. Vous allez prendre le prochain bus pour Téhéran, qui part dans une demi-heure. » L'inconnu me communiqua verbalement un numéro de téléphone à appeler dès mon arrivée à Téhéran. Il ne me donna aucun nom, je devais simplement me présenter de la part de Saïd. Il me fournit aussi un visa à mon nom à présenter avec mon passeport à la frontière iranienne. Si on me demandait pourquoi je venais en Iran, je devais répondre que je venais étudier à Qom et que j'étais un cheat. Il insista sur le fait de ne pas trop parler et de me contenter de répondre aux questions brièvement. Si j'avais un problème, je devais leur dire de contacter le bureau d'El Saïd Al-Shirazi à Qom. Après quoi, il me salua et me souhaita bonne chance. « Attendez, lui dis-je, je n'ai plus beaucoup d'argent. Vous avez votre billet de bus, cela vous suffit bien. » L'inconnu se glissa dans un taxi et se tourna une dernière fois pour m'adresser un sourire plein d'équivoque.
La voiture démarra et disparut dans un nuage de poussière. Je m'installai dans le bus, bientôt rempli de voyageurs. Il n'y avait aucun Européen à bord, la plupart étaient Iraniens et Irakiens, tous des musulmans. Certaines femmes n'étaient pas voilées. Mais à l'approche de la frontière iranienne, elles mirent leur voile, signe que nous entrions dans le royaume des croyants. J'avais pris place dans le bus à côté d'un Kurde iranien qui parlait un peu l'arabe. Il me tint compagnie tout le chemin et me parla des souffrances des Kurdes. C'était la première fois que j'entendais parler du peuple kurde. Le trajet dura 2 jours. Le bus, qui n'était pas d'un grand confort, gagna d'abord Ankara, puis longea le nord des monts Taurus et franchit ensuite Malatya. Au moment de passer la frontière iranienne, mon compagnon devint très nerveux et cessa de me parler. Pour moi, pas de problème. Dès que le douanier vit mon visa, il me fit signe de passer avec un grand sourire, et j'allais reprendre ma place dans le bus. Mais mon ami kurde et plusieurs autres personnes furent arrêtés par les gardes de la Révolution, et le chauffeur dut partir sans eux. Ou bien ils étaient recherchés, ou bien ils avaient des doutes sur eux. J'étais triste pour lui. On a continué la route vers Tabriz, Kazvin, et on est enfin arrivé à Téhéran. Enfin l'Iran. Je descendis du bus engourdi, comme dans un rêve. J'étais éprouvé par le voyage, mes reins me faisaient mal, mes jambes étaient molles, mes paupières lourdes, et la chaleur écrasante achevait de m'abrutir. Mais quel bonheur! Enfin, je touchais au but. Je m'assoupis un long moment sur un banc ombragé, puis je visitais les alentours avant d'envisager de joindre mon contact. Dans la rue circulaient de nombreuses femmes vêtues d'amples tuniques noires, portant tout le tchador. Elles semblaient gaies, libres de leurs mouvements. Les hommes étaient habillés à l'occidental, à l'exception de certains qui affichèrent la tenue propre aux savants religieux. Contrairement à ce que j'aurais cru, les marchés regorgeaient de denrées alimentaires variées. La guerre économique livrée à l'Iran par les puissances occidentales depuis l'avènement de Khomeini n'avait en tout cas pas freiné la circulation des biens et des marchandises dans le pays. La population semblait subjuguée par la révolution islamique, respectant avec patience la discipline imposée par les gardes de la révolution. L'architecture de Téhéran ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. La capitale avait conservé peu de monuments anciens, les immeubles étaient plutôt modernes. Sous le règne de Mohamed Reza Shah, de 1941 et 1979, de grands travaux d'urbanisme avaient transformé l'aspect de la ville. Suppression des remparts, percement de larges avenues. Après ce doux repos, il était temps d'entrer dans le vif du sujet. Devant moi, je lus un panneau indiquant la direction de l'aéroport. Je décidai de m'y rendre. Là, j'entrai dans une cabine téléphonique et composai le numéro de mon contact. Je m'appelle Karim. Je viens de la part de Saïd. Bienvenue, mon jeune ami. Je suis à l'aéroport. Ne bougez pas, quelqu'un viendra bientôt vous chercher. 2 heures plus tard, nul n'était venu à ma rencontre. La faim commençait à me tenailler l'estomac. Je n'avais presque plus d'argent en poche et je préférais éviter de le dépenser, devinant qu'un bras de fer impitoyable venait de s'engager. Mes interlocuteurs avaient-ils décidé de me faire tourner en bourrique? Finalement, je cédai à mon impatience et téléphonai une nouvelle fois. « Alors, que se passe-t-il » demandai-je. « Rien de grave, juste un contretemps. Patientez encore, votre guide est sur le chemin. »« Ah, j'allais oublier. Vous avez fait bon voyage ?» Je faillis lui raccrocher au nez. « Excellent, merci. J'attendrai ici des années s'il le faut, quitte à mourir de faim, » rétorquai-je sur un ton ironique. « Surtout pas. Nous avons besoin de vous, mon ami. À très bientôt. » Regrettant l'arrogance de ma réplique, je tapai du pied, jetant alentour des regards noirs. Combien de visages n'ai-je pas scrutés, espérant rencontrer une âme sœur aussi égarée que moi. Mais non, rien sinon la foule nombreuse, plate, indifférente à mon triste sort. Un moment, mon estomac vide me provoqua des vertiges, et je crus m'évanouir. Je fis quelques pas pour me dégourdir les jambes, puis me décidai à appeler de nouveau. « C'est moi, Karim », commençai-je d'une voix faible qui faisait presque pitié. « Alors, vous sentez-vous mieux? Que voulez-vous dire? Je suppose que vous êtes à présent au frais, devant un bon repas. »« Non, je suis toujours à l'aéroport. »« Comment ça? Votre guide n'est pas venu vous chercher? »« Non, monsieur, et je suis en train de dépenser mes dernières pièces pour vous téléphoner. »« Bon, je vais me renseigner. Contactez-moi de nouveau dans 10 minutes. » Je désespérais. Peut-être que les dirigeants de l'école religieuse avaient reconsidéré ma candidature pour la refuser finalement. Le ton fuyant de mon interlocuteur dénotait son embarras. Il ne savait sans doute pas comment me le dire. C'était la fin,
Il me faudrait coucher dehors, appeler ma sœur à Tunis en désespoir de cause pour qu'elle me vienne en aide, rentrer à la maison, honteux, ridiculisé, sous les rires moqueurs de mon père. Soudain, je vis un homme se diriger vers moi, le sourire aux lèvres, me tendant les bras. Je m'illuminai à son approche, mais l'homme me frôla sans s'arrêter pour aller embrasser une petite fille qui sautait de joie. « Papa, papa !» Mon Dieu, je perdais la tête. Et voilà plus d'une demi-heure que j'attendais. Vite, le téléphone. Mon interlocuteur me donna l'adresse d'un hôtel où je devais me rendre sur le champ. Là, une personne me prendrait en charge. Enfin, j'allais quitter cet endroit maudit. Revigoré, je sautai dans un taxi conduit par un Irakien parlant parfaitement l'arabe. Je suis arrivé à Téhéran ce matin pour étudier dans une école religieuse. Je n'ai plus d'argent pour payer ma course, dis-je au chauffeur une fois parvenu à destination. Je sortis une chemise de mon sac. Prenez, si cela vous convient. D'accord, jeune homme. Qu'Allah soit avec vous. L'esprit apaisé, je regardais le véhicule disparaître au coin de la rue. Quel brave homme. Mais quand je me tournai vers l'entrée de l'hôtel, mon ventre se noua. Mes premiers contacts avec les religieux avaient été si difficiles. Qu'allais-je trouver, à présent? Je poussai la porte et m'avançai. En face de moi, un homme était assis dans un fauteuil, les bras croisés, le regard fixe. Comme je m'arrêtais devant lui, il s'anima et se leva. Petit, les cheveux bruns portant l'habit islamique et un turban de couleur blanche, il bougeait avec délicatesse. « Karim, c'est bien vous ?» demanda-t-il en m'adressant un sourire chaleureux. « Oui », répondis-je timidement. « Enchanté de vous connaître. Je m'appelle El Cheikh Ahmed. »« Vous êtes mon hôte. Je vous en prie, asseyez-vous. » C'est avec un intense soulagement que je me laissai glisser dans un fauteuil. Mes nerfs se relâchèrent d'un coup. Il me semblait avoir perdu le contrôle de mes muscles. Tout cela était tellement irréel. « Le voyage vous a-t-il fatigué ?» reprit El Cheikh Ahmed. « Un peu, mais j'ai hâte de commencer mon apprentissage. La religion est une chose grave. Nous recherchons des hommes solides, capables de s'adapter à toute situation. La route vers la révolution universelle est encore longue. Le courage, la patience sont des qualités à cultiver. Je comprends. Vous avez besoin de vous restaurer et de vous reposer. Demain, un de nos compagnons vous contactera. » Je m'endormis comme une masse. Tôt le matin, alors que je venais à peine de terminer ma toilette, j'entendis frapper à la porte de ma chambre. « Entrez !» Surgit un homme portant le même habit religieux que mon hôte, un peu plus jeune. « Bonjour, jeune homme. El Cheikh Ahmed vous invite à me suivre. Je dois vous emmener dans un lieu où vous passerez quelques jours. »« Bien. Quand pourrais-je intégrer l'école religieuse ? » Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Cette non-réponse m'exaspéra. Moi qui espérais rencontrer mes futurs maîtres religieux dans le courant de la journée. L'imprécision du discours de mes interlocuteurs me mettait à rude épreuve. Apparemment, ce flou artistique était volontaire. Je devais prendre mon mal en patience et attendre sagement la fin des procédures de contrôle. Malgré ma motivation, mon instinct m'invitait à rester sur ma réserve. Après tout, qui étaient ces religieux? Détenaient-ils la vérité? Mon désir de me sacrifier pour l'œuvre de Dieu n'était-il pas la preuve de mon honnêteté? Et pourquoi certains d'entre eux refusaient-ils de décliner leur identité? « Comment va El Cheikh Ahmed » m'enquis-je. « Pourquoi voudriez-vous qu'il se porte mal ?» repartit mon interlocuteur avec morgue. « Je voulais simplement vous être agréable. »« C'est tout à votre honneur, jeune homme, » me coupa-t-il, comme s'il remettait un subalterne à sa place. Décidément, cet homme soufflait le froid et le chaud. Je décidai de me taire. « Dorénavant, » continua le religieux, « interdisez-vous de révéler votre véritable identité à qui que ce soit. Je vous propose comme pseudonyme Falahi Hassan Mohamed. Ce nom m'est cher. C'est celui d'un pilote de chasse iranien récemment mort au combat contre l'ennemi irakien. Un martyr. Soyez fiers de perpétuer sa mémoire en prenant ce nom. » Je suivis mon guide sans un mot. Nous quittâmes l'hôtel pour nous rendre au nord de Téhéran dans une villa s'élevant sur 3 étages. Cette demeure autrefois luxueuse appartenait à un général du Shah d'Iran et avait été réquisitionnée au début de la Révolution. Un vaste jardin arboré s'étendait à l'arrière, entouré d'un mur suffisamment haut pour empêcher toute intrusion ou indiscrétion. Au milieu de la végétation livrée elle-même, une piscine hors service témoignait de la richesse de l'ancien propriétaire. « Je suis saoudien », me confia le religieux. « J'ai abandonné la doctrine sunnite pour le chiisme. Je vous souhaite de suivre le même chemin. »« Je suis venu en Iran pour cela, » rétorquai-je froidement. « Vous resterez dans cette maison jusqu'à nouvel ordre. À bientôt. »
et le Saoudien s'en alla en traînant les pieds comme un enfant blasé. Cet homme visiblement issu d'une famille riche ne m'inspirait pas confiance. On aurait dit qu'il servait Allah par caprice. Je pris possession de ma chambre qui donnait sur le jardin, plein sud. Les occupants des 2 étages supérieurs, les membres actifs du réseau El Rissali dont le nom n'était pas encore arrivé aux oreilles, se distinguaient par leur calme. Ils parlèrent bas, ne riaient jamais, semblaient absorbés par des problèmes de la plus haute importance. En revanche, une dizaine de familles afghanes habitaient le rez-de-chaussée. Les enfants couraient partout, les mères à leurs trousses. Ces gens dépendaient aussi du réseau. Les dirigeants les placèrent là pour les former avant de les envoyer en mission. L'après-midi, un homme entra dans ma chambre, vêtu comme ses prédécesseurs de l'habit islamique, la barbe clairsemée, le regard intense. Sans esquisser le moindre sourire, il me fixa droit dans les yeux pendant plusieurs secondes qui me parurent des siècles. Il n'avait pas l'air de plaisanter. Je demeurai immobile, redressant les épaules pour dissimuler mon angoisse et me donner du courage. Mon destin était en jeu. Dehors, dans le jardin, les enfants s'amusaient en poussant des cris aigus. Mes pensées s'envolèrent un court instant vers ma mère qui devait se faire du mauvais sang. « Alors, jeune homme, vous voulez apprendre la doctrine chiite ?» commença le religieux. « Oui, et bien d'autres choses encore. »« Et pourquoi ?»« Parce que je crois à la toute-puissance des 12 imams infaillibles descendants d'Ali et de Fatma. Je crois également au retour salvateur de l'imam El-Mehdi. » Le retour ? Mais l'imam El-Mehdi n'a jamais cessé de nous parler. Ah oui, je vois. Que croyez-vous voir, mon jeune ami? Je ne vois rien, je cherche seulement la voie du Seigneur, répondis-je. Je ne peux que vous y encourager. Parlez-moi de vos parents, à présent. Mes parents sont d'humbles croyants. J'éprouve une grande admiration pour ma mère, un peu moins à l'égard de mon père. Pourtant, votre père est un brave homme. Ne lui devez-vous pas la vie? Je préfère me livrer avec sincérité plutôt que mentir, m'emportai-je. Ah, le mensonge, répéta le religieux avec une sorte de délectation. Voilà un sujet passionnant. Ne pensez-vous pas que le mensonge, en certaines circonstances, peut mener à la vérité? Non, je ne crois pas. N'est-ce pas un péché? Certainement. Mais posons la question sous un angle différent. Ne seriez-vous pas prêt à mentir pour sauver la parole d'Allah? Je ne sais pas quoi répondre. Ne vous en faites pas. Vous aurez le temps d'y réfléchir. Dans quelques mois, je suis persuadé que vous saisirez mieux les multiples sens que renferment les idées de mensonge et de vérité. Je l'espère, fis-je prudemment. Apprenez d'abord les fondements de la religion chiite. Ensuite, je suis sûr que vous saurez trouver votre voie véritable. Pourrais-je intégrer l'école religieuse rapidement? Manquis-je après une hésitation. Comment voulez-vous que je le sache, jeune homme? Cela dépend de vous. C'est-à-dire? Êtes-vous bien certain de vouloir apprendre dans notre école? J'ai abandonné ma famille, j'ai laissé ma mère dans le chagrin. Ça ne vous suffit pas? Lançai-je furieusement. Nous en reparlerons un autre jour. Le religieux me salua d'un geste doux puis s'éclipsa. Je me jetai sur le lit, la tête entre les mains. Je le maudissais avec rage, prêt à me répandre en insultes des plus infâmes. Mais cet homme n'avait-il pas raison de s'assurer du bien fondé de ma démarche? L'Occident avait déjà montré sa force par le passé. Il possédait des armes puissantes. Il voulait la mort des musulmans. Par conséquent, aucune mesure de sécurité ne devait être écartée. J'étais la victime innocente d'un paradoxe, à la fois désireux de me donner corps et âme à l'islam et suspect aux yeux de mes frères. Je n'y pouvais rien, sinon attendre que la sincérité de mes intentions soit enfin reconnue. Je fus contraint de rester plus d'1 mois dans cette superbe demeure, transformée en prison dorée pour jeunes recrues. Je subis de nombreux interrogatoires, ne sachant à aucun moment ce que l'on pensait réellement de moi. L'épreuve fut harassante, humiliante. J'étais harcelé par le doute et le désarroi. Puis, un matin, le religieux saoudien vint m'annoncer que j'allais être transféré à l'école religieuse El-Kem El-Mehdi. Enfin, j'étais admis. Mais, déjà entraîné à maîtriser mes émotions lors des tests psychologiques, je me gardais bien de laisser éclater ma joie. L'endoctrinement. La majorité des musulmans dénoncent le complot et la manipulation sioniste et occidentale. Selon eux, les judéo-chrétiens manigancent honteusement contre le monde musulman pour le détruire. L'islam, leur rival, est la vérité absolue. Allah est le vrai Dieu, et les musulmans représentent la force du bien et de la justice. En revanche, les judéo-chrétiens représentent Satan, source du mal et de l'injustice. Pendant mon séjour en Iran, j'ai observé une réalité opposée. La ruse,
le mensonge et les manigances sont des éléments fondamentaux au sein des mouvements islamistes mondiaux. Dans l'islam, la vie ne peut être envisagée en dehors de la spiritualité et du mystère. Cela explique en partie pourquoi certains croyants se laissent entraîner dans l'intégrisme islamiste le plus radical, sans en être véritablement conscients. À cela s'ajoute la perfidie des intégristes professionnels, avançant à visage couvert pour endoctriner les gens en douceur, par petites touches insidieuses. C'est ainsi qu'ils parviennent à exercer leur influence sur les rêveurs, les âmes malléables, ainsi que sur ceux qui n'ont pas encore suffisamment de recul dans la vie, une catégorie à laquelle j'appartenais. L'école religieuse LKM. Nous nous rendîmes d'abord dans les bureaux de Mohamed Taqi el-Moudarissi, non loin de la place Meydan Ferdaoussi, au sud de Téhéran. Je pressentais qu'il s'agissait d'une personnalité éminente. En effet, cet homme, bras droit d'un parti apparenté au réseau El Risali, était le responsable de la stratégie politique. Là, je dus patienter une grande partie de la journée, obligé de répondre à toutes sortes de questions vicieuses, toujours dans le but de vérifier ma bonne foi. Après quoi, le religieux saoudien m'emmena à l'école LKM, située à une quinzaine de kilomètres de Téhéran entre la ville de Mamazend et celle de Parchin, sur la route menant à Mashhad. Lors du trajet, mon guide m'assomma de recommandations, dont la plus importante était de ne faire confiance qu'à mon responsable religieux. Comme j'étais venu à Téhéran précisément pour me former au schisme et vivre ma foi, je ne comprenais pas les raisons de ces prescriptions quasi militaires. Mais lorsque nous arrivâmes à l'école LKM après avoir changé de taxi à Mamazend, mon incompréhension fut à son comble. L'entrée du bâtiment était surveillée par un garde muni d'une Kalachnikov. Cette arme empêchait-elle les gens d'entrer dans l'école ou d'en sortir? Cette vision me donna froid dans le dos. Mais je demeurais sous l'emprise de mon envie de connaître une nouvelle source de la religion musulmane. La découverte du schisme produisait sur moi une sorte d'extase permanente. À ce moment, je n'imaginais pas le moins du monde que j'appartenais désormais au plus ancien et gigantesque réseau islamiste. Ce n'est que dans les mois suivants que j'en prendrais toute la mesure, grâce notamment à la lecture des innombrables rapports d'activité piochés dans les archives du réseau. En attendant cette prise de conscience, j'étais ivre de joie. Par ce beau soleil de début septembre, mon rêve devenait réalité. Après le passage obligé par les bureaux administratifs de l'école, j'installai mes affaires dans la chambre que je partageais avec 3 autres élèves, et je pris connaissance des lieux, heureux et confiant. Le domaine de l'école LKM s'étendait sur environ 10 000 mètres carrés. Le bâtiment principal comptait 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, les classes de cours, le réfectoire, le théâtre, la bibliothèque, les bureaux administratifs et la salle de prière. Aux 2 étages supérieurs, les dortoirs. Le site présentait un cadre agréable, propre à exciter l'enthousiasme des élèves. Il y avait d'un côté une piscine et de l'autre un jardin jouxtant la forêt. Avant la révolution de Khomeini, l'école recevait des jeunes filles de familles riches sous la direction de la sœur du Shah. On leur enseignait l'art des réceptions mondaines et diplomatiques en vue de leur mariage avec les futurs grands chefs politiques, militaires ou de l'administration. Après la chute du Shah, des négociations houleuses avaient eu lieu entre le réseau El Risali et Khomeini pour le partage du pouvoir. Parmi les résolutions prises lors de ces discussions figurait la création de l'école religieuse LKM. Son objectif était de former de jeunes musulmans venus du monde entier à la guerre islamique internationale. Suprême habileté dans cette école qui avançait sous le voile de l'enseignement religieux. On ne formait pas de chairs à attentat, experts du maniement des armes et autres poseurs de bombes, mais des terroristes de la pensée, des organisateurs hors pair capables d'organiser des réseaux, de manipuler l'information, de remuer des foules. L'école formait des terroristes aux mains blanches, l'élite d'El Risali. En revanche, à quelques kilomètres de là, dans un camp secret situé à la frontière avec l'Afghanistan, le réseau entraînait des soldats qui, eux, iraient directement au combat. Au cours de l'année 1980, lors de la visite du Centre culturel iranien à Paris par Hedi el-Moudarissi, la jambe droite du réseau responsable du volet militaire et le créateur du mouvement de la révolution islamique au Bahreïn, un grand nombre de Nord-Africains participèrent à des manifestations de soutien à la révolution islamique en Iran, si bien que le réseau décida de recruter dans ce vivier. Les 3 premières recrues issues de cette zone furent Cheikh Jamel, un Marocain né à Meknès plus connu sous le pseudonyme de Mehdi Atlas, Abed El Rahman,
mon recruteur algérien de Paris, et Falahi Hassan Mohamed, mon nom d'emprunt. Les 3 pays d'Afrique du Nord étaient ainsi représentés. À mon entrée dans l'école en septembre 1983, celle-ci comptait une centaine d'élèves constitués en majorité de Saoudiens et d'Afghans. Elle accueillait également quelques Iraniens arabes, des Tanzaniens et des Comoriens. Nous étions classés par groupe d'une vingtaine d'élèves. Je dépendais pour ma part du groupe El Imam El Kadim. Entre l'enseignement pur et dur et les activités culturelles, tout était conçu de manière à instiller dans l'esprit des futurs combattants les idées révolutionnaires qui les rendraient illuminés et manipulables à souhait. À l'issue de leur formation, ces recrues iraient ouvrir des bureaux dans toutes les capitales stratégiques afin de servir la propagande et l'action islamiste. Le lendemain de mon arrivée, mon réveil dans l'enceinte de l'école El-Kem fut marqué par une première déception. Lorsque je me présentais à la salle de prière pour la prière du matin, le lieu était désert. Naïvement, je pensais qu'il s'agissait d'une mutinerie. Mais en montant dans les dortoirs, je me rendis compte que tous les élèves dormaient comme des loirs. Est-ce que c'était ainsi qu'on vivait la foi ici, à l'école El-Kem? Plus tard, j'interrogeai mes camarades, qui se moquèrent de moi. Un révolutionnaire a besoin de dormir pour récupérer ses forces. Je m'effaçai devant cette réponse de mécréant. Dès lors, ma suspicion à l'égard de nos dirigeants ne cessa de grandir. Nous n'avions pas le temps de nous ennuyer. Les cours débutaient à 8 heures le matin et se terminaient à midi. 5 matières se succédaient. La première leçon était consacrée à l'étude du Coran. La deuxième traitait de la jurisprudence islamique, el-Fiqh, qui rassemble les ouvrages de référence des grands savants religieux. En deuxième année, ce cours consistait à étudier la pensée de Ja'far el-Sadek, le 6e imam descendant d'Ali et de Fatma, regroupé en 6 volumes, constituant la synthèse de la position chiite dans de nombreux domaines. L'étude de la langue arabe venait en 3e position. Le 4e cours était consacré à l'analyse du livre des croyances d'Edi el-Mudarisi. En seconde année, on étudiait l'histoire de l'islam, écrite par son frère Mohamed Taqi el-Mudarisi. La 5e et dernière leçon consistait en un débat sur la culture générale, animé chaque fois par un nouveau cheikh venu exposer un sujet d'actualité. Sous prétexte d'objectivité, la plupart des courants de pensée chiites figuraient dans ce programme, ceux défendus par les membres éminents du réseau bien sûr, celui de l'imam Khomeini, grand maître de la révolution iranienne, et celui de l'imam Al-Khoei, partisan du schisme politique pacifiste. Chaque élève devait choisir son guide spirituel parmi 3 grands noms. Mohammad al-Husayni al-Shirazi, tête visible du réseau El-Risali, responsable du volet social, El-Imam Khomeini et El-Imam El-Khouyi. Ce pluralisme permettait de flatter la sensibilité de chaque élève en le poussant à défendre tel ou tel leader d'opinion. Au terme de son apprentissage, il rejoindrait le cercle correspondant à son parti favori et l'infiltrerait pour le compte du réseau. Avant de déjeuner, les élèves célébraient les 2e et 3e prières de la journée. À 14 heures, le programme se poursuivait avec différentes activités sportives et culturelles. On avait le choix entre le sport collectif, la bibliothèque ou l'art théâtral, très utile pour développer les talents de propagandiste et d'orateur. La journée s'achevait par les 4e et 5e prières. La vie des élèves était régie par une bonne dizaine de comités. Le plus important, El Tektir, gérait les cassettes vidéo relatives aux discours phares des penseurs du réseau, petit chef d'œuvre d'habileté propagandiste. Situé au 2e étage de l'école, ce comité disposait de milliers d'heures de bandes vidéo et d'un matériel très sophistiqué. Le comité de la bibliothèque gérait quant à lui une foule d'ouvrages religieux et politiques, dont une section de documents secrets sur l'activité du réseau, auxquels seuls de rares élus avaient accès. Une autorisation s'imposait pour chaque ouvrage demandé. Il existait aussi divers autres comités. Le nettoyage et l'entretien de l'école, l'occupation des prières et l'entretien de la mosquée, El-Mesjid, l'art, la cuisine, le jardinage, le sport. Enfin, la sécurité. À tour de rôle, chaque élève devait consacrer quotidiennement 1h30 à la surveillance de l'établissement. Cette cellule comptait en permanence 16 individus armés patrouillant dans le périmètre de jour comme de nuit. Je poursuivais pour ma part mes pratiques de bon musulman. Tôt le matin, je me levais et allais directement à la salle des prières. Agenouillé en direction de la Mecque, je rendais au Seigneur la part qui lui revenait, tandis que la plupart de mes compagnons profitaient grassement de leurs dernières heures de sommeil. Au retour, je croisais la troupe des gardes qui, fusil en main, finissaient à leur patrouille. Ils m'adressaient quelques mots parfois amicaux, parfois grinçants. « Alors, Falahi, la prière était bonne ?»
Je retournais au dortoir lire les ouvrages des grands savants religieux. C'était vers 7 heures du matin que mes camarades se réveillaient. Certains marmonnaient, traînèrent les pieds, exprimant leur peu d'enthousiasme pour le programme du matin. Suivre des cours ne leur plaisait guère. Ce qu'ils attendaient, c'était de partir combattre l'ennemi. Tuer, voilà le programme savoureux qu'ils voulaient bien suivre. 1 heure plus tard, le premier cours débutait. Le maître apprenait aux étudiants comment lire et interpréter le Coran. Petit à petit, le texte sacré était passé au crible de l'idéologie islamiste. Cela se faisait en douceur, avec tact, minutie. Le maître flattait la sensibilité de chacun, réveillait les instincts guerriers. À l'issue des discussions, tous se voyaient honorés, investis d'une mission exaltante. Ils devenaient des seigneurs dans le noble cercle des héros de l'histoire en marche. Ils étaient des princes sous l'autorité du maître, qui savait s'effacer le moment voulu pour laisser jaillir l'orgueil collectif. Car l'idée que nous appartenions à une caste sacrée était aussi largement développée de manière à cimenter le groupe. Ainsi, la haine individuelle trouvait-elle sa place dans l'esprit communautaire. À la fin de la matinée, les élèves se trouvaient dans un état d'excitation presque hystérique. On ne pouvait plus les tenir. J'étais gagné moi-même par la contagion intégriste, une véritable drogue. Je me laissais prendre au piège de la ferveur religieuse couleur de sang. L'après-midi, la plupart des élèves s'adonnaient au football. Autant qu'un défoulement, il s'agissait de se lancer un défi, de se titiller les nerfs dans la perspective des prochains combats contre l'ennemi occidental. Je participais rarement à ces jeux, préférant rejoindre la bibliothèque de l'école, où j'eus assez vite mes entrées. Au début, les maîtres me regardaient d'un œil complaisant, mais à la fin de mon séjour, ils suivaient mes moindres mouvements. Tout soldat qui approchait le cœur sensible des activités souterraines du réseau faisait l'objet d'une surveillance étroite. Le soir, je m'endormais, abruti par les slogans et l'endoctrinement révolutionnaire. La prise de conscience se fit pas à pas. Mes doutes s'envolaient, revenaient. Je vivais un terrible conflit intérieur, découvrant peu à peu les démons qui se cachaient derrière les personnalités et les organes du réseau. Je demeurais inerte, incapable de renoncer à ma foi en la révolution, car c'eût été pour moi la fin de mon rêve d'une humanité retrouvée. Arraché à ma naïveté, je sombrais inéluctablement dans un cauchemar où chaque parole prononcée par mes maîtres devenait menaçante, me laissant entrevoir la pestilence de la plus folle des ambitions, la recherche du pouvoir à l'échelle de la planète. D'un autre côté, c'était presque féerique. Je disposais d'un salaire, je profitais d'un cadre de vie agréable dans un lieu confortable, bordé d'arbres splendides à l'ombre desquels je pouvais aller m'abriter et méditer. Mes maîtres, avec leur rigueur scientifique, me laissaient entrevoir les lignes résolument héroïques d'une vie exceptionnelle. Parfois même j'imaginais en tirer avantage pour mon compte personnel en jouant sur les faiblesses de mes supérieurs. J'avais un but, une histoire qui se façonnait de jour en jour, digne de figurer plus tard dans le livre d'or des chefs religieux mythiques. J'étais dans le sillage d'Allah, on me respectait, on me craignait, tout au moins le croyais-je. Cela me flattait, me sécurisait, plaçait mon avenir sous des auspices très favorables. Toutefois, quand je m'astreignais à une critique objective de l'enseignement dispensé par l'école, et quand je pensais aux actes sanguinaires des dirigeants rissalistes, même si je me refusais à y croire vraiment, à ces moments-là, j'étais pris de dégoût. J'aimais les privilèges, mais ma conscience en éprouvait une honte indicible. Je me sentais alors perdu, impuissant, comme autrefois lorsque, enfant privé de mémoire, je ne pouvais pas communiquer avec le monde extérieur. J'étais pris dans l'engrenage du terrorisme. Pour moi, le chemin de la Renaissance se trouvait encore bien loin. La mort rôdait dans mon sillage. Des pages et des pages de commentaires hésitants seraient sans doute insuffisantes pour expliquer le dilemme dans lequel je me voyais enfermé. Tant se mêlaient en moi l'affectif et le religieux, l'histoire et l'éducation, l'utopie et la réalité. Cette vérité que je cherchais, où se trouvait-elle? Et puis, il y a une dimension qui nous échappe souvent, car ceux qui l'ont connue ne l'expriment pas sinon à demi-mot, ou ils en meurent. Je veux parler de la beauté du diable. Les dirigeants d'El Rissali, Mohammad al-Husseini al-Shirazi ou Mohamed Taqi el-Moudarisi, pour ne citer que ces deux noms, étaient des personnages de feu, de sang et de lumière. Ils réunissaient la brutalité, la sauvagerie, mais aussi le mystère de la foi, l'éclat du diamant. Du haut de leur stature de grands savants religieux, ils conciliaient la magnificence du discours et la nocivité des pensées. Leurs paroles nous annihilaient. Elles ne faisaient appel à aucune réponse, si bien que chacun finissait par trouver acceptables les crimes qu'ils mentionnaient.
De là découlait le terrible pouvoir d'attraction qu'ils exercèrent sur nous, alors que c'étaient en réalité des démons incurables, des psychopathes sanguinaires avec lesquels il était impossible de traiter. On n'insistera jamais assez sur ce point. La religion, une fois dévoyée, peut transformer la peur de l'inconnu en une fontaine de plaisirs factices où se laissent noyer ceux qui doutent devant l'existence. Si les rissalistes manipulaient par la politique et la religion, ils pratiquaient également les sciences occultes. J'assistais à un cours de magie destiné à écarter le mauvais œil de colis piégé prévu pour des ennemis du réseau. De même, lorsqu'un soldat s'apprêtait à poser une bombe, son maître devait lui fournir des gris-gris, prononcer de longues imprécations, lui badigeonner le corps d'une huile spéciale qui devait le rendre invincible. J'ai même entendu dire qu'on menait des expériences d'envoûtement à distance. Pour le réseau, tout était bon à prendre pour entraîner autrui dans une folie surnaturelle. Ceci pour expliquer le climat parfois étrange qui régnait à l'école. Tout était surveillé de 1000 façons. Nous ne pouvions pas quitter l'enceinte de l'établissement sans autorisation. Les sorties en solitaire étaient une exception. Les élèves subissaient le sévère chaperonnage d'un accompagnateur qui prenait sa tâche très à cœur. Règlement strict oblige. Les excursions se pratiquaient en général par groupe d'une vingtaine d'élèves, pour visiter des sites religieux ou étatiques, comme l'Assemblée nationale. En revanche, nous accédions librement aux bâtiments officiels sur simple présentation de notre carte d'étudiant. Ceux qui témoignaient des bonnes relations entre le réseau et le gouvernement iranien, du moins au cours des années 1984 à 1985. On nous présentait parfois à des personnalités éminentes. C'est à l'Assemblée, qu'il présidait alors, que je fis la connaissance de Hachemi Rafsanjani, qui était accusé par la justice allemande d'avoir commandité l'assassinat d'opposants kurdes. J'avais ainsi assez souvent l'occasion de pratiquer les rues de Téhéran. Chaque fois, la profusion des denrées alimentaires et d'autres biens dans les marchés me surprenait. Les Iraniens ne manquèrent de rien, même si le pays se trouvait exclu du commerce mondial sous la pression de la communauté internationale. C'était d'autant plus frappant que le pouvoir d'achat des habitants était pratiquement nul. Certes, une économie parallèle fondée sur le troc s'était mise en place, mais l'Iran bénéficiait aussi du soutien d'États amis, tels la Syrie. Deuxième fait marquant, la participation des femmes à tous les secteurs d'activité, que ce soit l'administration, le commerce, les organes politiques. Sur ce plan, le gouvernement en place avait un temps amélioré la condition des femmes par rapport aux autres pays musulmans. Autre particularité, la population de Téhéran comptait des communautés chrétiennes et juives qui semblaient ne faire l'objet d'aucune persécution. Je rencontrai ainsi une jeune chrétienne dans une librairie. Celle-ci m'invita à partager un thé afin de poursuivre la conversation, et elle n'hésita pas à vilipender le pouvoir de Khomeini, sans pour autant envisager de fuir le pays. Par crainte de la blesser, je ne lui dis rien de mon appartenance au schisme et à l'école LKM. J'assimilais parfaitement les leçons de mes maîtres dans le domaine de l'espionnage, du simulacre et de la contrefaçon. J'apprenais à être un vrai caméléon, capable de me construire une nouvelle personnalité en un éclair. Il faut dire que j'avais disposé très tôt de cette faculté psychologique qu'ont certains êtres de se fondre d'instinct dans l'environnement. À l'école, dès les premiers jours, j'avais choisi de me mélanger aux étudiants saoudiens, le groupe majoritaire. Je m'habillais comme eux en djellaba blanche, je portais la barbe, j'imitais leurs tics de langage, leurs coutumes, leurs manies. Mimétisme de guerre, stratégie du félin. À chaque situation sa parade. La rébellion. Je n'étais cependant pas dupe des effets pervers que les discours de mes maîtres pouvaient déclencher sur mon esprit. Les inlassables discussions, les frénétiques débats entre les élèves, les films de propagande vantant la mondialisation révolutionnaire 100 fois repassés et commentés, les prophéties apocalyptiques, les appels à la haine et à la vengeance, les justifications religieuses, le pillage de la parole de Dieu, les fausses prières, la prétention, la volonté de domination, toute cette ambiance sulfureuse m'engageait à rester sur ma réserve. Ma révolte intérieure, que je réprimais douloureusement, me rendait taciturne, irritable. Au fil des jours, je me réfugiais dans un mutisme que des sautes d'humeur tapageuse venaient briser aux moments les plus inattendus. Le mentor personnel que l'on nous attribuait à chacun avait peu de chance de s'entendre avec moi. Ils furent 10 à se succéder dans ce rôle la première année. Je les usais tour à tour par mon refus de rentrer dans le moule. La méthode d'enseignement rissaliste consistait à s'adapter au profil psychologique de l'élève, le but étant de stimuler sa prise de conscience plutôt que de lui imposer quoi que ce soit par la force. Un individu qui se convainc lui-même se révèle d'un mental bien supérieur,
à celui dont la volonté a été forcée ou violée. Selon les membres du réseau, tout devait venir de l'intérieur. Principe ambigu, puisque dans le même temps, sous couvert d'éducation religieuse, nous nous repassions les discours incantatoires des cassettes audio et vidéo mises à notre disposition. Si j'avais succombé dès le départ aux enseignements de mes maîtres, peut-être m'aurait-on rangé dans la catégorie des poseurs de bombes. Ma résistance aux règles et le chapelet d'enseignants qu'elle épuisa poussèrent au contraire les rissalistes à me confier une tâche plus en rapport avec mon caractère peu souple, l'organisation. Mohamed Taki El-Moudarissi, le responsable de l'école, était cependant contrarié par mon attitude outrancière, qu'il qualifiait de « faute de goût ». Je l'ai compris ensuite, son exaspération était d'autant plus grande que, ayant projeté de m'envoyer à l'étranger accomplir une mission très particulière, il commençait à douter des capacités réelles de son émule. Pouvait-il faire vraiment confiance à un tel garnement? Il me réprimanda verbalement à plusieurs reprises, sans résultat, mais il finit par trouver la perle rare qui allait remettre sur le droit chemin le rebelle que j'étais. Mon nouveau responsable se nommait Abou Mustapha, d'origine saoudienne portant l'habit traditionnel. La quarantaine, rond, les cheveux bruns et souples, la peau mate, sa présence faisait l'effet d'un océan de calme. Même les paroles blessantes ne parvenaient pas à lui ôter son sourire. Quand il parlait, sa tête demeurait immobile. Seule sa bouche remuait légèrement. Son filet de voix était si doux qu'on devait tendre l'oreille pour l'entendre. En revanche, lorsqu'il s'adressait à une assemblée importante, il pouvait hausser le ton à la manière d'un tribun. Fin psychologue, il parlait avec tact et douceur. Il parvint à calmer mes velléités contestatrices. Au contraire des autres enseignants, il avait tendance à me manifester de la confiance, et il me livra progressivement les objectifs à moyen terme de la politique du réseau en Afrique du Nord. Mais avant d'en venir aux faits, il employa des chemins détournés. « Je vous observe depuis plusieurs semaines, jeune homme, mais je ne sais pas comment vous juger, » me dit-il un jour. Je rougis. Auparavant, Abou Mustapha s'était montré plutôt flatteur à mon égard. Cherchait-il à présent à me froisser? Pourtant, je suis un garçon simple, rétorquai-je non sans ironie. Disons, un garçon intelligent. Cela dit, vous n'aimez guère vous livrer. Est-ce que je me trompe? Visiblement, il voulait placer la conversation sur un plan purement amical, comme si une nouvelle étape venait d'être franchie dans nos rapports. C'est la première fois que vous me parlez de cette façon, répondis-je d'un ton rogue. Ça vous étonne? Je ne suis pas habitué. Il y a un début à tout. L'apprentissage est un long chemin, parfois vécu comme une épreuve par certains. Quand vient le temps de la récolte, l'horizon s'éclaircit d'un coup. Mais cela ne peut venir que de vous. Sans votre bonne volonté, je ne peux rien pour vous. Pour approcher Dieu, il faut d'abord se comprendre soi-même, descendre à l'intérieur de son esprit et monter au ciel. Cet homme m'ôtait presque les mots de la bouche, tant ce qu'il disait correspondait exactement à ma philosophie. Lisait-il dans mes pensées? Oui, fis-je, je crois moi aussi que Dieu se trouve d'abord au fond de nous. Mais je doute que cette idée plaise à tout le monde. Détrompez-vous, nous sommes beaucoup à partager cette intuition. Alors, si vous pensez que Dieu se cache dans les profondeurs de votre esprit, pourquoi ne pas vous livrer avec plus d'audace? Vous savez, d'habitude, on nous recommande plutôt de tenir notre langue. J'ai entendu cela de bouche aussi honorable que la vôtre. Il faut de tout pour faire un monde, répliqua Abou Mustapha, imperturbable. Oui, à condition de ne pas franchir les limites de la morale. Excellent, s'exclama le maître. Vous voyez que vous savez laisser parler votre cœur. Ce n'est pas mon cœur qui vient de parler, mais la voix de ma raison, rétorquai-je finement. La raison n'est qu'une façade, mon garçon. Tout raisonnement n'est-il pas motivé par une dimension plus vaste qui s'apparente curieusement à celle du cœur? Je suppose, oui. J'aimerais approcher vos pensées. Parlez, allez-y, parlez avec vos entrailles, de ce qui vous est cher, de vos peurs, de vos joies. Réveillez le Dieu qui sommeille en vous. Tenez, parlez-moi de vos projets, et en retour, je vous confierai les miens. Eh bien, je serais heureux de pouvoir servir mon peuple. Ah, le Maghreb, terre illustre, terre d'avenir. À moi de vous faire une confidence à présent. Le réseau envisage d'aider les peuples d'Afrique du Nord, notamment la Tunisie. De quelle façon, demandai-je, aussitôt vivement intéressé. En les aidant à se débarrasser de la tyrannie des pouvoirs en place. La tyrannie, le mot est un peu fort, non? Jeune homme, les États du Maghreb mènent une politique outrageante pour leur peuple. Leurs chefs déconsidèrent la réalité musulmane. La justice dans ces pays n'existe pas, parce que les Occidentaux manipulent les gouvernements dans l'unique but de dépouiller la région de ses richesses.
Sous prétexte de coopération économique, les Occidentaux pratiquent en réalité un esclavage déguisé. Vraiment? Abou Mustapha poursuivit sa rengaine. Ce que nous voulons entreprendre dans le Maghreb ne fait que répondre aux aspirations profondes des Maghrébins. Par esprit de solidarité, le réseau a décidé de les soutenir, au risque de perdre des hommes. Un jour ou l'autre, vous retournerez dans votre pays réaliser votre rêve. Je l'écoutais, à moitié incrédule. Pour moi, la foi n'avait alors rien à voir avec l'économie. L'interventionnisme des pays occidentaux n'interdisait pas aux musulmans de prier ni de chercher la parole de Dieu. De plus, l'Europe détenait dans de nombreux domaines des savoirs qui pouvaient servir à construire les futures sociétés musulmanes et à appliquer un islam ouvert et généreux, tel que Mohammed l'a enseigné. Réfractaire à l'endoctrinement de mes maîtres, je cherchais ailleurs un vrai dialogue, afin d'approfondir mes connaissances grâce à l'expérience d'autrui. Dans cette optique, je fréquentais de préférence les élèves les plus indisciplinés. Un de mes camarades, un Irakien, me donna sur les activités secrètes du réseau des informations qui confirmaient les soupçons que je concevais. Grâce à lui, j'appris également ce que cachaient certains noms de code. Tous deux, nous aimions pratiquer le théâtre. Nous participions à la mise en scène de pièces écrites par des dramaturges musulmans et inspirées pour la plupart de la vie de Mohammed ou de héros de l'histoire du schisme, par exemple El Afghani, un espion rissaliste qui a sévi à la fin du XIXe siècle. Aidés par un professeur attentif, nous donnâmes plusieurs représentations qui furent un franc succès. Bien sûr, nous devinions que le prof de théâtre transmettait ses rapports à Mohamed Taqi el-Moudarissi. À travers cette activité, le réseau détectait les futurs orateurs religieux. Le jeu de scène nous préparait à vaincre notre timidité. En plus de nous inculquer une certaine idéologie par le biais d'un divertissement culturel, nous abordions l'art de la plaidoirie mystique, la maîtrise du verbe. Ainsi, une vocation pouvait naître, et un esprit retors trouver une nouvelle raison de s'intéresser à la révolution islamiste. Il est peut-être malaisé pour un Européen de saisir les raisons qui m'ont conduit à l'islamisme. Comme je l'ai déjà évoqué, la dimension spirituelle dans laquelle un musulman est baigné dès sa naissance explique en partie certaines dérives malheureuses. Le croyant est un être fragile, car pour vivre dans l'esprit d'Allah, il doit prétendre à la perfection. De plus, il vit bien souvent dans la misère. Soif d'absolu et pauvreté sont deux cordes très sensibles. Là réside la puissance du réseau El Rissali et de l'international islamiste en général. Quiconque se trouve sur leur chemin se laisse facilement prendre. Ce que je découvrais à propos des activités du réseau était effroyable. Aucun gouvernement n'avait encore vraiment mesuré l'étendue de ce mal. Pour y faire face, il n'y avait pas de solution miracle, sinon de créer au plus vite un mouvement pacifiste d'ampleur équivalente, réunissant les États démocratiques des deux hémisphères, qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, athées, s'ils voulaient simplement voir leurs enfants grandir loin des bombes et du meurtre. Les mois s'écoulaient comme une lente agonie, partagée entre la recherche de la vérité, les désillusions et l'angoisse. Comment échapper au piège qui se refermait chaque jour davantage sur moi? J'avais parfois l'impression qu'une colonie de rats me rongeait le ventre. La peur me tordait les tripes, exerçait sa torture aveugle au fond de mon âme. Elle ne me quitterait plus jamais. Je craignais pour ma propre santé mentale. Je décidai que la solution résidait en moi-même, puisque j'apprenais l'art du paraître, des fausses compromissions, du mensonge, des intrigues politiques, bref toutes les bassesses et les ruses qui transforment un homme en une machine de guerre, autant que cela serve à quelque chose. Mon seul recours était d'aiguiser mes facultés d'observation et d'investigation pour essayer de cerner de l'intérieur l'organisme monstrueux dans les entrailles duquel je m'étais fourvoyé. L'accès aux archives. En devenant un habitué de la section de la bibliothèque d'El-Kahem réservée aux activités d'El Rissali, je me rendis compte que le réseau intervenait dans la plupart des CA indirectement, en utilisant pour ce faire un vaste labyrinthe d'associations, de taupes, de relais financiers et de relations avec d'autres groupuscules. Ainsi, le tristement célèbre GIA d'Algérie connaissait-il la nature des liens qu'il avait noués avec différents réseaux islamistes dont El Rissali? Allez les amis, égorgez vos enfants et vos mères, ne vous gênez pas. Bientôt, ce sera votre tour. L'imam Khomeini lui-même était l'objet de leur manipulation machiavélique, tout comme les jeunes des banlieues à qui l'on vient proposer les clés du paradis d'Allah. Qui étaient les dirigeants de ce réseau tentaculaire? Malheureusement, je ne pouvais connaître que les noms de ceux qui agissaient dans le domaine de l'ostensible. En effet, l'organisme était structuré de telle sorte qu'on ne puisse pratiquement pas accéder au sommet de la hiérarchie,
C'est au cours de nombreuses discussions avec mes camarades d'école et mes maîtres religieux, en recoupant et en confrontant les dires de chacun, que je pus reconstituer le puzzle. Le plus important, je le découvris en lisant les documents top secrets de la bibliothèque de l'école. Mais de plus, la chance me prit par la main d'une façon quasi merveilleuse. En tous les cas, trop belle pour être honnête. Un jour que mon groupe était de sortie dans la ville religieuse de Qom pour visiter le mausolée de la sœur de l'imam El-Rida, un homme habillé chichement m'interpella. « Jeune homme, voulez-vous que je vous montre une merveille ?» Conditionné par plusieurs mois de lavage de cerveau et d'entraînement révolutionnaire, je restais sur la défensive. Suspicieux à l'extrême, tel était désormais mon tempérament. Comment se faisait-il que cet individu m'aborde, moi, alors que mes camarades venaient de passer au même endroit 2 minutes auparavant? N'était-ce pas un piège? Quelle merveille! Demandai-je, le visage imperturbable. C'est une surprise, jeune homme. Je n'aime pas les surprises. Celle-ci vous plaira, faites-moi confiance. Et pourquoi? Parce que je vois sur votre visage que vous êtes un élu d'Allah. Ce genre d'expression est très courant pour tenter de gagner la confiance. Cependant, je me sentis flatté malgré moi. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, répondis-je. Écoutez, jeune homme, vous deviez me suivre. Votre avenir en dépend, insista l'inconnu d'une voix très douce. Finalement, je consentis à me laisser guider. Nous arrivâmes devant une humble bâtisse. C'est ma maison, dit l'homme. Entrez. Une fois franchi le seuil, il me fit descendre dans une sorte de puits asséché. Où m'emmenez-vous? Ce puits permet d'accéder à de vieilles caves. Venez, n'ayez aucune crainte. Une guirlande d'ampoules fixée à la paroi éclairait nos pas d'une frêle lumière. Nous traversâmes plusieurs couloirs étroits pour arriver dans une grande galerie voûtée. De quoi s'agit-il? Manquis-je, éberlué à la vue des enfilades de livres qui y trônaient. C'est une très ancienne bibliothèque chiite. Vous y trouverez des manuscrits datant de plusieurs siècles, certains même proviennent de l'époque des califes. Je n'en reviens pas. Oh, mais ce n'est pas le seul endroit de ce genre en Iran. Sachez, jeune homme, que le sol de notre pays recèle des cachettes où s'entassent les archives des plus grands savants religieux de notre histoire et de nombreux documents relatifs à la politique chiite. À présent, je vous laisse. Sachez tirer profit de ceux que vous allez découvrir. Revenez me voir quand il vous plaira. Pour la peine, vous me donnerez ce que vous pourrez. Fasciné, je ne savais par où commencer. Je restais dans ce lieu chargé de mystères l'après-midi entier, à lire avec un appétit féroce. Si j'en croyais les auteurs de certains de ces documents, le réseau El-Risali émanait d'un ordre religieux très ancien dont les textes sacrés préconisaient l'usage de la force pour les siècles à venir. Certains prétendaient qu'il remontait à l'époque de Mohammed. Quelques-uns de ces manuscrits semblèrent en effet appartenir à un passé très lointain, laissant supposer que des générations de scribes avaient passé leur vie à transcrire ces parchemins au cours des siècles. Je retournai plusieurs fois en ce lieu au cours de mon séjour à El-Kahem, sans cesser de se poser des questions. Comment une telle somme de connaissances avait-elle pu traverser les âges? S'agissait-il de véritables incunables? N'étais-je pas l'objet d'une mystification destinée à prouver la légitimité du réseau aux fortes têtes comme la mienne? Aujourd'hui, concernant cette dernière interrogation, le doute ne m'est plus permis. La traversée des siècles du réseau El-Risali. Voici comment les risalistes présentent leurs origines. C'est une histoire à lire avec la plus grande prudence, mais elle est instructive quant à leur mentalité. Lors de la disparition en 878 du 12e imam infaillible, le fameux imam caché El-Mehdi, les premiers partisans du réseau El-Risali, le messager, prétendirent que celui-ci, malgré son retrait provisoire de la vie publique, continuait d'adresser aux croyants des messages prophétiques. Il désignerait bientôt par leur intermédiaire son successeur, l'unique savant religieux capable de construire l'avenir du monde musulman. Pourchassés par leurs détracteurs, les membres du réseau, très affaiblis, décidèrent de se retirer eux aussi de la scène politique pour échapper à la torture et préparer dans l'ombre le renouveau de la religion chiite à la lumière des textes issus de la parole d'El-Mehdi. La disparition de ce dernier marqua donc le début de leur clandestinité. À cette époque, la première tâche qu'entreprirent les savants risalistes fut de conserver et de protéger pour les siècles à venir les écrits sur lesquels se fondait la stratégie du réseau. Ces textes comportaient 2 volets. L'un est destiné à la masse des croyants, l'autre destiné à l'élite, qui devait être tenu secret. Des écoles religieuses furent ouvertes, réservées à leur descendance. Les membres du réseau se replièrent dans ces écoles élitistes, consolidant leur organisation. Avant d'y être admis,
Chaque postulant se voyait soumis à des tests draconiens, et une enquête sur son passé et sa famille était diligentée. La formation religieuse comportait 7 étapes dont voici le détail. La première se déroule sur plusieurs années, pendant lesquelles l'élève apprend sous l'autorité d'un mujtahid, un assidu ou exégète, les bases de l'islam et le fiqh, la jurisprudence qui rassemble les exégèses des savants chiites. La deuxième hisse l'élève au rang de savant religieux, mais il reste sous la tutelle d'un maître qui lui enseigne les subtilités de la jurisprudence. Durant la troisième étape, l'élève acquiert le degré de Hujjatu el-Islam. À partir de là, il lui est possible de se détacher partiellement de son maître. Il rédige alors sa propre jurisprudence. À la suite de quoi, il atteint le niveau d'Itiyat, prudent. Lors de la quatrième étape, il défend sa thèse Risala el-Amalia sur les pratiques jurisprudentielles devant les plus grands savants chiites, lesquels lui accordent le titre d'exégète, l'autorisant à exprimer son opinion personnelle indépendamment d'un maître. La cinquième l'élève au rang d'ayatollah, lui donnant le droit de diriger sa propre école religieuse et d'envoyer ses disciples à travers le monde propager sa jurisprudence. Les élèves lui doivent l'aumône, el-zakat. La sixième correspond au rang de grand ayatollah el-Wadama, signe du Dieu grandiose, le plus haut degré de connaissance. Peu de religieux peuvent y prétendre. Enfin, la septième, appelée Wilayat al-Faqih, couronne le savant religieux suprême. Ce degré reste toutefois pour le moins théorique. Selon certains, seul l'imam el-Mehdi le détient. En pratique, aucun religieux n'a jamais osé le revendiquer, hormis l'imam Khomeini lors de sa révolution contre le Shah d'Iran. C'est ainsi que la pensée chiite rissaliste put traverser les âges. L'essor du terrorisme moderne. Vers 1860, l'apparition de Jamel Eddin el-Afghani sur la scène politico-religieuse marque l'entrée du réseau dans le domaine politique, à la source du terrorisme. Cet Afghan né en 1839, de son vrai nom Jamel Eddin Assad Abadi, fut l'un des premiers à participer à l'infiltration du corps sunnite. Converti à la doctrine chiite, il reçut une formation religieuse en Iran et entra dans les rangs du réseau. Il s'introduisit en Afghanistan chez les sunnites afin de percer leur logique et leur mode de fonctionnement. Ensuite, il gagna la célèbre école religieuse El-Azhar en Égypte, pour propager au sein de cet établissement les idées politiques du chiisme. Cela avait valeur de test pour la mise au point d'une science de l'infiltration dont bénéficieraient les futurs agents. Il initia Mohamed Abdou, 1849 à 1905, un des premiers politiques sunnites à enseigner à El-Azhar et le père fondateur du réformisme musulman El-Nada, la Renaissance. Précurseur de la guerre secrète, el-Afghani projeta dès 1867 d'installer en Égypte un mouvement islamiste et de le pousser à prendre le pouvoir. De là, il unifierait le monde arabe et chasserait les colons occidentaux de la terre d'islam. Cela n'empêcha pas cet espion exerçant dans tout le monde arabo-islamique, au service du réseau d'entretenir d'excellentes relations avec les colons européens, spécialement les Britanniques, à qui il livra toutes sortes d'informations sur les partis d'opposition, communistes, nationalistes, chiites, n'appartenant pas au réseau. Dans les années 20, après la chute de l'Empire ottoman et le partage du monde arabo-islamique entre Britanniques et Français, les dirigeants d'El-Rissali prirent toute la mesure de la puissance occidentale. Cela entraîna un durcissement du mouvement et la remise en cause de sa stratégie politique. Face au gigantesque corps sunnite et à la domination occidentale, l'attaque frontale se révélait inopérante. L'infiltration, la manipulation, la déstabilisation, bref tout. Ceux qui relevaient de la guerre secrète devenaient les armes privilégiées. Les dirigeants s'isolèrent davantage dans leur tour d'ivoire, instaurant un système de communication à la fois horizontal et vertical ultra verrouillé. Dans le même temps, ils formèrent un appareil secret destiné d'une part à mener des actions terroristes contre les intérêts occidentaux et d'autre part à créer des mouvements islamistes au sein de la communauté sunnite. Ils développèrent également la technique de l'agent double, la taqiyya. Lors de l'indépendance de l'Égypte en 1936, le mouvement des frères musulmans créé en 1928 par Hassan al-Banna précipita le départ des Britanniques. Cette confrérie religieuse avait vu le jour grâce à l'influence d'El-Afghani, mais le manque d'expérience de ses dirigeants en matière politique leur interdisait l'accès au pouvoir. Cet échec les obligea à se réorganiser. Ils mirent au point un système économique et social spécifique, différent du capitalisme et du socialisme. Parallèlement, ils prêchaient le retour intégral à la tradition islamique. Peu à peu,
Ils sombrèrent dans le fanatisme, mettant en péril les plans rissalistes. Le réseau parvint toutefois à reprendre le contrôle du mouvement par l'intermédiaire de Saïd Qutb, leader des frères musulmans et sympathisant du réseau. Il leur consentit même une aide financière importante. Plus les idées politico-religieuses des frères musulmans se propageaient dans le monde islamique, plus la présence d'El Rissali se fortifiait. Après la condamnation à mort Saïd Qutb par les autorités égyptiennes, le réseau continua néanmoins d'exercer son hégémonie sur les frères musulmans jusque dans les années 50, où ceux-ci furent exterminés par Nasser. Cette défaite relative poussa les rissalistes à intensifier l'infiltration du corps sunnite en Égypte. Choisissant une nouvelle position stratégique, ils manœuvrèrent, pour y développer sous le contrôle de ses agents, des mouvements islamistes conservant la religion locale. De cette façon, ils renforcèrent leur position dans les principales villes égyptiennes, à partir desquelles ils purent ensuite implanter des annexes dans les pays voisins. J'eus vent par mon ami irakien de l'activité souterraine rissaliste en Afrique du Nord dans les années 60, notamment en Algérie. Vrai ou faux? La réponse est secondaire du moment que les adeptes du mouvement prennent cela pour une vérité. Cet étudiant m'affirma que le réseau El Rissali avait participé activement à l'indépendance de l'Algérie. Bien avant la libération, il envoyait des soldats dans des camps militaires algériens. Mustapha Bouya Ali, un résistant qui combattit le Front de libération nationale afin d'imposer la création d'un État islamiste après l'indépendance, était d'après lui un membre du réseau. Selon cet Irakien encore, les rissalistes, fidèles à leur politique d'infiltration tous azimuts, entretenaient d'excellents rapports avec Ben Bella et certains résistants du FLN. À travers le chef de l'insurrection algérienne et son mouvement armé, le réseau espérait accélérer l'islamisation du pays amorcée par Bouya Ali. Ben Bella arriva au pouvoir en 1963. L'entente entre le nouveau président et les rissalistes était bien amorcée, mais en 1965, le coup d'État de Boumedienne fit échouer les projets du réseau. Anti-islamiste acharné, Boumedienne instaura un régime socialiste totalitaire de manière à étouffer toute velléité politico-religieuse dans la population. Il attribua les postes clés de l'armée à des Kabyles amazighs, réputés pour leur opposition à l'arabisation du pays et leur haine des islamistes. Un accord secret fut cependant conclu entre les rissalistes et Boumedienne, un pacte réciproque de non-agression, accepté également par les gouvernements de Nasser en Égypte, de Kadhafi en Libye et d'El-Assad en Syrie. Le réseau s'engageait à se retirer de ces pays qu'il utilisait comme appui et transit. En contrepartie, les gouvernements concernés devaient soutenir les mouvements islamistes, prendre des soldats rissalistes au sein de leur propre camp militaire et fermer les yeux sur leur prosélytisme. Ces propos me semblaient farfelus. Toutefois, en 1985, un Algérien, docteur en économie, de passage à l'école El Kem pour suivre une formation de soldat d'élite, me fit changer d'avis. « Mon pays a plus besoin de guerriers que de savants », me dit-il. « Le réseau doit aider là-bas à la création de camps militaires, et non à l'ouverture d'écoles religieuses. Laissons cela aux gens du Golfe, qui préfèrent le repos du djihad au maniement des armes. » À ces mots, je dus bien admettre que les liens entre le réseau et l'Algérie étaient anciens et solides. Un an plus tard, alors que je me trouvais en Syrie, je rencontrai de nouveau cet Algérien. « Que faites-vous ici ?» lui demandai-je. « Le réseau doit me fournir de faux passeports destinés à des compatriotes qui vont participer à un entraînement militaire en Algérie. En raison d'un incident technique, je n'ai pas pu les faire rentrer au pays par mes propres moyens, alors j'ai été contraint d'en référer à Bouya Ali. »« Bouya Ali » répétai-je, cherchant à resituer ce nom dans ma mémoire. « Quoi ? Vous ne connaissez pas Bouya Ali ? C'est notre chef, un des plus grands militants islamistes algériens. Après l'indépendance, il a poursuivi la lutte pour l'instauration d'un État religieux. Ce sont les cadres rissalistes qui entraînent nos troupes. Nous bénéficions également de l'aide financière du réseau. Je suppose qu'il se cache ? Oui, il se déplace en permanence. Le gouvernement algérien veut sa mort. Depuis l'indépendance, l'Algérie était toujours un champ de bataille. L'effort d'infiltration visait surtout à gommer les divergences avec les populations sunnites qui constituent 90% du peuple musulman. L'idée des rissalistes était de travailler les communautés en les poussant à créer leurs propres organes islamistes et en soutenant les courants de pensée les plus proches du chiisme, comme les coraniques ou la gauche islamiste sunnite qui prône la relecture de l'histoire musulmane sanglante. Une fois la communauté musulmane unifiée au nom d'un idéal politique admis par tous, l'endoctrinement aux idées chiites pourrait avoir lieu.
L'offensive en Occident. Après la première offensive rissaliste menée au Moyen-Orient, la suivante fut lancée vers l'Occident. L'analyse des dirigeants d'El-Rissali, que je ne partage pas, je le précise, c'est que le monde occidental est infiltré par des juifs sionistes qui président de nombreuses institutions financières, civiles et militaires. Profitant de la naïveté des chrétiens et de leur méconnaissance du conflit judéo-islamique, ceux-ci organisent une guerre secrète destinée à anéantir les musulmans. Le postulat de départ de la théorie révolutionnaire des rissalistes, celle qu'ils développent devant leurs troupes et qu'ils adaptent au gré des événements, est celui-ci. La lutte pour la domination mondiale oppose deux entités symétriques, chacune constituée de trois groupes idéologiques. Premièrement, les chiites pro-arabes, El-Rissali, le reste des chiites, les sunnites. Deuxièmement, les juifs sionistes, le reste des juifs, les chrétiens. À l'intérieur de ces deux entités, le jeu des influences est comparable. Ainsi, d'après eux, les chrétiens sont manipulés par les juifs, qui sont eux-mêmes soumis à l'influence des sionistes, tout comme les sunnites sont manipulés par les chiites, eux-mêmes soumis à l'influence d'El-Rissali, la branche dure du mouvement chiite qui prépare activement le terrain au fameux Mahdi par toutes sortes d'actions souterraines. Les rissalistes et les sionistes sont donc des ennemis jurés. Chaque offensive sioniste fait l'objet d'une réplique d'envergure égale ou supérieure. À titre d'exemple, lorsque l'État d'Israël vit le jour à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, El-Rissali décida de riposter en créant un gouvernement islamiste. Celui-ci se concrétisa des années plus tard en Iran. Lorsque les sionistes obtinrent leur base territoriale, les chiites rissalistes décidèrent d'obtenir l'équivalent, toujours de façon indirecte pour d'éviter d'être condamnés par la communauté internationale. C'est du moins ce que prétendent leurs dirigeants. Les rissalistes envoyèrent donc en Europe des espions chargés de dresser des rapports détaillés sur les activités sionistes, travail minutieux et de longue haleine, mais qui n'étaient pas pour effrayer le réseau, lequel résonne à très long terme à la lumière des prédictions d'El-Mehdi. Les dirigeants d'El-Rissali admettent avoir été en contact avec les nazis. J'ai eu sous les yeux des documents faisant état de leurs relations avec les nazis par l'intermédiaire du réseau et du soutien qu'ils ont apporté à Hitler, favorisant son ascension vers le pouvoir. De même, ils semblent avoir soutenu l'ensemble des organismes antisémites en France, Italie et Espagne, et aidé indirectement les partis d'extrême droite et néo-nazis qui sévissent sur le continent européen. Cette politique était claire: éliminer la présence juive en Europe, puis renforcer la présence des communautés musulmanes populaires et maintenir leur cohésion en empêchant ou retardant leur intégration pour en faire une force d'intervention. Et en même temps, encourager une élite à s'intégrer et à occuper des postes clés. Tout cela pour préparer la conquête de l'Europe en temps voulu. Wilayat al-Faqih. Les efforts des rissalistes se portèrent aussi vers la création de leur propre État, dirigé par eux de façon indirecte, leur règle étant de ne pas paraître à visage découvert. Ils jetèrent leur dévolu sur l'Iran, dont le chef suprême, le Shah, commençait à montrer à la fin des années 70 des signes de faiblesse, tandis que l'aura de l'imam Khomeini ne cessait de grandir. À cette période, les rissalistes avaient déjà infiltré différents courants chiites iraniens, et leur influence sur le peuple n'était pas négligeable. Les partisans de Khomeini ne pouvaient pas éviter de traiter avec eux. De fait, en 1961, lorsque ce chef religieux lança ses premiers appels au soulèvement populaire, les rissalistes orchestrèrent en un tournement les soutiens politiques lui permettant d'asseoir son autorité sur le peuple. En s'appuyant sur la popularité de Khomeini, les agents rissalistes travaillaient pour le compte du réseau. Leurs supérieurs voulaient remettre Khomeini au pouvoir en le vouant à plus ou moins court terme à un rôle de potiche. Des négociations entre les rissalistes et les dirigeants du parti de Khomeini furent entamées alors que Khomeini était exilé en France. On arriva à un accord, à savoir l'établissement en Iran d'un État islamiste résolument chiite. Cela dit, des points de divergence demeuraient. Les pro-Khomeini se fondaient sur une révolution pacifiste. Le futur chef iranien appelait à un soulèvement populaire partant de femmes et d'enfants, la rose à la main, tandis que les rissalistes prenaient le recours à la force armée. Khomeini se trouvait en réalité dans une impasse. Al-Mahdi, le sauveur, ne s'était pas encore montré. Qui pouvait prendre sa place en attendant? Sur quel message autre que religieux s'appuyer pour opérer la révolution? Il n'avait pas d'autre solution que de s'octroyer le degré spirituel le plus haut, Wilayat al-Faqih, non pas en se substituant à El-Mahdi, mais en se présentant comme son mandataire parmi les croyants. Cette démarche, simpliste au premier abord,
l'est beaucoup moins quand on y regarde de plus près. Ce titre le plaçait de facto au-dessus de tous les autres religieux, obligeant ses rivaux à se plier à son autorité. Néanmoins, ceux-ci demeuraient libres dans l'exercice de leur foi. La pluralité des doctrines étant préservée, il rassemblait l'ensemble des courants religieux du pays et leurs partisans autour de deux idées claires: évincer le Shah, ce traître à la botte des Occidentaux, et donner le pouvoir aux savants religieux, seul salut possible pour les chiites et l'ensemble des musulmans. Le fait de confier, en attendant l'avènement d'El-Mehdi, le pouvoir absolu normalement réservé à un imam infaillible, à un parlement constitué de savants religieux, est nommé Wilayat al-Faqih ou Shura el-Fuqah. Cette idée d'un pouvoir parlementaire remonte à la disparition du 12e imam infaillible. En effet, il est interdit aux chiites de mener une guerre ou une politique sans qu'elle soit dirigée par un tel imam, élu par Allah lui-même. Tant que le dernier imam reste caché, aucune faqih ne peut prendre sa place. C'est pourquoi les chiites sont restés passifs depuis sa disparition. L'idée du wilayat al-faqih était réapparue à la chute de l'Empire ottoman, lorsque les religieux chiites avaient recherché un expédient pour exercer le pouvoir politique en l'absence d'un imam infaillible. Certains, dont Mohammad Sadek al-Sadr et Khomeini, ressortirent tuyad à l'idée du wilayat al-faqih, et la branche politique chiite se scinda en deux groupes, l'un pour le wilayat al-faqih, l'autre pour les agissements officieux. Lorsque la révolution eut renversé le Shah, le réseau se présenta sous l'appellation El-Risali al-Shirazi, du nom de sa tête pensante. Jusque-là, seul le deuxième segment du nom avait été mis en avant. Ces chefs continuèrent leurs agissements guerriers, de sorte que la plupart des actions sanglantes commanditées dans les années 80 furent attribuées à l'imam Khomeini, qui en assuma publiquement certaines. Si, faute impardonnable, il ne fit rien pour endiguer la vague meurtrière qui sema la panique en Occident, il doit être tenu pour complice plutôt que pour responsable. L'histoire est plus complexe que les esprits simples ne veulent le croire. Ses partisans se trouvaient pris en tenaille. En s'attaquant aux rissalistes, ils risquaient d'entraîner la chute de leur chef suprême. Le futur chef de l'Iran finit par apprendre les réelles intentions des rissalistes. Avait-il placé un espion au sein du réseau? L'un de leurs agents avait-il trahi? Il garda secrète sa découverte et tenta d'écarter progressivement les éléments rissalistes de son entourage. Mais il avait sous-estimé leur puissance, et il dut négocier le partage du pouvoir. Les agents d'El-Rissali firent main basse sur les secteurs clés du pays, les casernes militaires, la télévision, la radio, la presse, les banques, le ministère des Affaires étrangères, et donc les ambassades à l'étranger, qui serviraient bientôt de base au développement de leur guerre meurtrière. Grâce au succès de la révolution iranienne, le réseau remporta sa première grande victoire et consolida ses positions à travers le monde. Il n'érigea l'imam Khomeini en héros mythique que pour accélérer l'unification de la communauté musulmane dans le but de prendre le pouvoir à terme. Dotés de moyens médiatiques, militaires et humains hors du commun, les rissalistes avaient réussi à implanter leurs idées dans une ère importante. Moyen-Orient, Russie, Égypte, Afrique du Nord, Afrique noire, Europe, États-Unis. À la demande du réseau, la plupart des grands savants religieux sunnites se ralliaient à la cause de la révolution iranienne. Le verrouillage des esprits atteignait des sommets. La clameur islamiste grossissant depuis le début des années 80. Les Occidentaux prenaient enfin conscience du danger, en ignorant toutefois l'identité des protagonistes de cette rébellion internationale. De l'intérieur du réseau, il m'était loisible d'aspecter les agissements et les motivations profondes de ses dirigeants. Grisés par le succès, ces derniers, se moquant des règles du droit international, répandaient le sang et la terreur par l'intermédiaire d'autres mouvements comme le Hezbollah. Des attentats horribles comme le camion suicide qui tua en 1983 à Beyrouth 241 marines et 58 soldats français peuvent leur être imputés, ainsi que des prises d'otages comme celle de Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Michel Seurat. Ils finançaient des réseaux de drogue destinés à l'Occident dans le but de l'affaiblir. Ils constituèrent l'armée d'élite Aras el-Taoura, les gardes de la Révolution, laissant croire qu'elle appartenait aux partisans de Khomeini, alors qu'elle était conduite par un des leurs, Mohamed Muntadiri, épaulé par Hedi el-Moudarissi, bras droit du réseau. Chargée officiellement de protéger les intérêts de la révolution iranienne, elle était en fait prête à intervenir à l'étranger en cas de conflit grave. L'histoire du réseau El-Rissali est symptomatique des troubles profonds qui agitent le monde depuis le début du siècle,
à savoir le fossé d'incompréhension qui s'est creusé entre le Nord et le Sud, conséquence d'une décolonisation accouchée dans la douleur, et l'enlisement du conflit qui oppose les Juifs et les musulmans. La force de ce réseau en perpétuel mouvement tient dans la diversité des individus qui le composent, religieux, intellectuels, banquiers, militaires, hommes politiques, guerriers, kamikazes, et une grande masse de croyants frustrés faciles à manipuler. Au-delà, elle réside dans son organisation, d'autant plus alarmante qu'elle semble plus difficilement attaquable. Les chefs apparents d'El Risali sont des savants religieux, ou se présentant comme tels, des potentats puissants que j'ai rencontrés, et dont je peux parler. Mais ces plus grands manipulateurs restent des inconnus, des hommes avec lesquels j'ai pu parler, que j'ai pu admirer à certains moments, et détester à d'autres sans connaître leur puissance occulte. L'organigramme du réseau. Avant d'entrer dans le détail de l'organigramme d'El Risali tel qu'il apparaît, il faut rappeler la façon dont ce groupe terroriste considère le monde. Cela permettra de mieux expliquer sa structure. Les risalistes perçoivent la religion au-delà du sens commun, dérivant d'une analyse traditionnaliste du Coran et du Hadith. Ils placent le corps humain au sommet de l'échelle des valeurs. Pour eux, l'homme est une machine parfaite, pourvue de qualités empruntées tant au monde animal que végétal, mais sans équivalent dans l'univers. L'esprit de cette machine appartient à Allah seul. À la fin des temps, elle rejoindra l'esprit divin. Les sentiments ne sont que l'expression d'une conscience prétentieuse, égarée et nuisible à son fonctionnement. Étant donné que les risalistes considèrent l'homme comme un simple moyen, leurs techniques d'infiltration et de manipulation prennent un éclairage différent. Cela explique aussi que, face à l'adversité, le réseau est à se protéger derrière de nombreux écrans. Comme je l'ai évoqué, son organisation s'apparente à un corps humain composé de deux parties symétriques. L'une apparente, l'autre secrète. Une structure dont seul un de mes chefs m'a concédé un indice au cours d'un échange privé. À l'issue de ma première année d'études, voulant à toute force obtenir la confirmation de l'existence de la partie secrète du réseau, je me payais d'audace et sollicitais un entretien avec Mohamed Taki El-Moudarissi. « Avez-vous un rôle secret ?» lui demandai-je sans détour. « Que voulez-vous dire, mon garçon ?» J'ai cru comprendre qu'il existe des chefs dont l'identité ne doit pas être connue. Méfiez-vous de ce que certains peuvent raconter. Permettez-moi d'insister. Je suis un combattant. À ce titre, j'ai sacrifié ma vie pour le réseau. Par conséquent, j'estime avoir droit à la vérité. Falahi, j'éprouve de l'affection pour vous, mais je pense que vous vous mettez de fausses idées en tête. Un bon conseil. Restez à votre place, et tout se passera pour le mieux. Apprenez bien la doctrine chiite. Un jour viendra où vous serez un grand savant religieux. Vous auriez tort de vouloir brûler les étapes. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Je compte sur votre sagesse. À présent, laissez-moi. Ce message me semble assez clair. L'entité secrète du réseau était bien réelle. Je devais patienter avant d'y accéder, ou j'irais au-devant de graves ennuis. Cette structure binaire est un modèle en matière de simulacre et de verrouillage. Ainsi, il faut faire la distinction entre la fonction et le poste occupé dans la hiérarchie du réseau risaliste. En effet, un individu peut se voir attribuer une tâche secrète sans pour autant appartenir à l'entité cachée. La nuance est de taille, car tout membre étant susceptible d'occuper à la fois des fonctions apparentes et secrètes, il est impossible de connaître l'étendue effective des rôles et pouvoirs de chacun. Tel risaliste peut suspecter tel autre d'exercer une mission souterraine, alors qu'il n'en est rien. Le doute règne en permanence, obligeant chacun à tenir sa place et surtout sa langue. Cette ambiguïté permanente est un gage de sécurité au niveau humain et politique. Quel risaliste oserait confesser ses malheurs à un collègue, sachant que celui-ci en est peut-être l'instigateur? Car un membre apparent peut devenir un responsable caché tout en conservant sa première activité. Dans ce cas, ses pairs ne connaissent pas l'existence de cette double casquette. Lorsque le danger se fait trop pressant, il abandonne ses fonctions externes, officielles. C'est la stratégie du repli ou du masque. En revanche, s'il est admis qu'un risaliste appartenant à l'entité interne, officieuse, réduise ses activités au sein de celle-ci, il lui est interdit d'en sortir. L'appartenance au domaine secret se conçoit comme un sacerdoce, un sacrifice total et définitif. Cette organisation s'inspire également d'une parole de l'imam Ali, cousin du prophète Mohammed, qui définit la notion d'État d'après 5 piliers: social, culturel, politique, militaire et économique. La valeur de ces termes est décroissante. Le service social correspond à la tête, la culture au bras gauche, la voix du cœur. La politique au bras droit, la voix de la raison, le militaire à la jambe droite et l'économique à la jambe gauche.
Telle est la hiérarchie apparente du réseau. Sa partie cachée observe en principe le même ordre, bien qu'il demeure impossible de l'affirmer, puisqu'il est par définition secret. Elle est en quelque sorte l'âme de l'entité apparente, représentant l'énergie éternelle à laquelle nul n'a accès. Sa dimension est immatérielle, par opposition au corps visible qu'est le réseau apparent. Cette organisation rejoint par ailleurs la théorie de l'Imamat, qui dépasse la frontière entre le visible et l'invisible. Enfin, elle rejoint étrangement le mythe d'El-Mehdi, l'imam caché. Ce fonctionnement peut paraître obscur, voire abracadabrant à une âme occidentale, habituée au raisonnement cartésien. On serait même tenté de penser que sa description cultive un délire paranoïaque. Mais la complexité des règles qui ordonnent le réseau est à la hauteur de la démesure de l'ambition politique et religieuse des rissalistes. En les côtoyant, en faisant partie de leur organisme, j'ai été le témoin privilégié des exactions de ces hommes pour qui la religion n'est qu'un prétexte et qui sont des experts dans l'art du secret, de la dissimulation, du jeu des masques. Ce récit se veut une mise en garde. Ce n'est pas parce qu'on a du mal à concevoir une chose ou qu'on n'y croit pas, qu'elle n'existe pas. Réseau secret et cloisonné, El Rissali avait donc des chefs visibles dont voici les portraits. Mohammad al-Husayni al-Shirazi, le volet social. Mohammad al-Husayni al-Shirazi, en charge du volet social, était la tête officielle à l'époque. Le passage de l'information entre les deux entités du réseau reposait sur lui. Il avait seul accès au domaine caché par une concertation permanente avec son homologue fantôme, responsable comme lui du volet social. Il lui transmettait l'information qui remontait jusqu'à lui et faisait circuler parmi ses subordonnés du réseau visible celle qui provenait de l'entité supérieure. Il était donc au cœur de la pieuvre rissaliste. Toutefois, il n'avait sans doute qu'une vision fragmentaire des activités du réseau secret. D'ailleurs, son homologue de l'entité cachée était-il forcément le chef du réseau? Le régime de Saddam Hussein le disait d'origine iranienne pour des raisons évidentes de politique intérieure, mais il était issu d'une famille de grands savants religieux irakiens. Les membres de cette famille s'étaient toujours opposés au pouvoir en place, prêchant la création d'un empire islamique réunissant les pays musulmans. En cela, ils rejoignaient les idées rissalistes, et pour cause, puisqu'ils appartenaient au réseau. Il appartenait au 6e degré chiite, celui de grand ayatollah. Ce titre lui valait l'admiration et le respect de tous. C'était une référence religieuse. Il vivait à Qom, où il dirigeait une école religieuse. Âgé de plus de 60 ans à l'époque, marié et père de famille, de petite taille, le ventre rond, les cheveux blancs, il portait une barbe légère, signe de la noblesse de son sang. En général vêtu d'une djellaba ou kami, il arborait le turban noir ou améma témoignant de son appartenance à la famille du prophète. Le paradoxe semblait constituer le fondement de sa personnalité. Un jour il disait blanc, le lendemain noir. Impossible de savoir ce qu'il pensait vraiment. Son regard semblait venir de nulle part, tantôt chaleureux, tantôt glacial. Son langage était toujours mûrement réfléchi. Il ne laissait échapper aucun mot qui puisse prêter à confusion. Il ne parlait jamais de guerre. Sa cause se voulait pacifiste, apolitique, traitant uniquement de questions sociales. En réalité, ses activités secrètes consistaient à diriger à travers des multiples écrans 4 grands mouvements islamistes dont il était le fondateur. Lorsqu'il lançait une fatwa, un ordre pour déclencher une action terroriste, celle-ci était immédiatement exécutée sans discussion, quelle que soit sa nature, son ampleur et sa distance. Dire que certains le voyaient comme un être éthéré, un pacifiste, alors qu'il planifiait l'un des plus grands réseaux terroristes islamistes dans le monde. Al-Shirazi présidait l'organisme à prétention sociale qui constitue la couverture de base du réseau, le Harakat el-Jamahir el-Muslima, mouvement des populations musulmanes, dont le siège est à Qom, mais qui possède des antennes à Londres, aux États-Unis, en Turquie, en Tanzanie et en Inde. Par le biais de ce mouvement à vocation sociale, il intervenait en premier lieu au sein de la communauté chiite où sa pensée était largement diffusée, incitant les peuples à s'unir dans le but de créer un empire de 1000 millions de musulmans, reprenant les arguments employés par le mouvement Al-Tabli ou Al-Dawa, dont les partisans s'affirmaient apolitiques et antiterroristes. En fait, il regroupait des missionnaires prosélytes actifs sur l'ensemble des pays islamiques. Leur but, harceler les consciences de manière à précipiter le retour à la pratique religieuse traditionnaliste. Al-Shirazi récupérait le travail de ses prêcheurs acharnés et le contrôlait aussi à distance grâce à ses agents et à ses filières. Tout,
Ceux qui pouvaient servir directement ou indirectement le réseau El Risali étaient récupérés et soutenus financièrement par des voies souterraines. De cette manière, des milliers de jeunes en proie au doute étaient endoctrinés sans le savoir. Ils livraient par ailleurs une guerre secrète à la communauté sunnite et aux autres religions. L'ordre de priorité était le suivant: convertir les sunnites au chiisme, puis les chrétiens à l'islam chiite, enfin écarter les juifs des circuits économiques et politiques. La zone d'intervention définie par lui concernait l'Est asiatique, l'Inde, le Pakistan, le sud de l'ex-Union soviétique, l'Afrique noire, c'est-à-dire les communautés musulmanes non arabes. Vivant à l'écart de la scène politique internationale et ignorant souvent les dangers de l'islamisme, celles-ci étaient plus faciles à rallier aux idées chiites. Lors de mon séjour en Iran, je rencontrai Al-Shirazi à 3 reprises. Au cours d'une excursion à Qom à laquelle je participais au sein d'un groupe d'étudiants, le chef du réseau officiel nous reçut dans ses bureaux. Quand mes camarades et moi fûmes reçus par lui, il s'assit dans la position du lotus et joignit les extrémités des doigts sous son menton pour montrer qu'il nous prêtait toute son attention. Dès qu'on achevait une phrase, il penchait un instant le front en avant comme s'il s'efforçait de pénétrer le sens profond des mots. Étrangement, alors que ma première impression me recommandait de rester sur la réserve, il obtint ma sincérité avec une économie de moyens déconcertante. Rapidement, j'éprouvais le désir irrésistible de me livrer à lui. Il avait le don de s'adresser à la fois au cœur des hommes et à leurs désirs inavoués. De là venait sa force. Quoi de plus rassurant pour un réseau islamiste que de disposer d'un homme qui a ce pouvoir de sonder les reins et les cœurs? Durant la conversation, il s'adressa à moi. « Pourquoi avez-vous décidé de vous convertir au chiisme, jeune homme? Lorsque je me trouvais en France, j'ai été convaincu que les descendants d'Al el-Bayt, la famille sainte, sont les seuls vrais représentants de la parole d'Allah. » Il hocha la tête avec componction. « Très bien, jeune homme, ceci est fondamental. La transmission du message prophétique repose sur le lien du sang, qui renferme le secret de l'invisible et le fait circuler dans la descendance. Méfiez-vous des imposteurs que sont parfois les sunnites, mes enfants. Mais je voudrais profiter de la présence parmi vous de nos frères du Maghreb pour rendre hommage à leur peuple. Mes pensées vont en particulier à la communauté algérienne qui a tant souffert de la torture des Occidentaux. Mais la doctrine chiite gagne à grande vitesse les terres d'Algérie, de Tunisie et de Libye. Je ne peux que vous inviter à la propager autour de vous. Rendez-moi visite quand bon vous semble, vous serez toujours les bienvenus. » La deuxième entrevue eut lieu quelques mois après. Un nouvel élève portant le pseudonyme d'Ibrahim venait d'arriver à l'école El-Kaem. Il arrivait de Syrie où il avait étudié plusieurs années la théologie. De confession sunnite, pas encore converti à la doctrine chiite, il me trouvait effacé, sans personnalité, loin de ses propres idées. Il me reprochait même de m'être converti au schisme. Malgré cette animosité, je cherchais à gagner son amitié, et je l'invitais à rencontrer Mohammad al-Husayni al-Shirazi. En arrivant sur les lieux, nous dûmes patienter, car al-Shirazi était en conversation avec d'autres visiteurs. J'entendis que l'un d'eux lui demandait l'autorisation de tuer des gardes de la sécurité de l'État irakien. Al-Shirazi l'en dissuada, non par bonté d'âme, mais parce que cet acte était selon lui une grave erreur politique, qui risquait de mettre en péril l'équilibre du réseau et de compromettre personnellement son auteur. Il en profita pour donner à ses agents une leçon d'art de la guerre. Il connaissait le sujet sur le bout des doigts. Lorsqu'Al-Shirazi se trouva seul, on nous fit entrer, Ibrahim et moi. « Que me vaut votre visite, mes enfants ?» commença le religieux. « Je voulais vous présenter Ibrahim, répondis-je. Il arrive de Syrie. J'ai pensé que vous seriez heureux de rencontrer un de nos frères sunnites. Vous me flattez, jeune homme. Et que puis-je faire pour vous être agréable? En votre qualité de vénérable maître de la doctrine chiite, peut-être accepteriez-vous d'éclairer Ibrahim de vos lumières? Avec joie. Selon moi, l'essentiel est de cultiver la variété des doctrines au sein de la communauté musulmane. C'est là toute la richesse de l'islam. Après tout, les différences entre sunnites et chiites sont minces, voire inexistantes. Chacun peut interpréter les textes sacrés à sa façon. La liberté de la jurisprudence est le propre de l'islam. Je restais bouche bée. Comment Al-Shirazi pouvait-il défendre des idées auxquelles il ne croyait pas un seul instant? Comment pouvait-il, lui, un homme de foi, un religieux, dire l'inverse de ce qu'il avait toujours prêché? Ceux qui cherchent à opposer sunnites et chiites sont des traîtres, poursuivit-il. Ouvrez les yeux, mes amis. Ce sont les juifs qui complotent dans l'ombre afin de diviser les musulmans, de semer la guerre entre nos frères pour les affaiblir.
Cette technique vieille comme le monde peut être très efficace si l'on n'y prend pas garde. Les musulmans sunnites représentent une masse énorme de forces vives. Il faut les aider de notre mieux. Notre but commun est d'unifier les musulmans pour écraser l'ennemi sioniste. Enfin, pourquoi voudriez-vous que je reconnaisse une quelconque supériorité des chiites sur les sunnites, étant donné qu'ils se fondent sur les mêmes textes, le Coran et le Hadith? Je rougis de honte et de colère. Quelle humiliation! Ibrahim était aux anges, tellement heureux d'entendre le maître incontesté lui donner raison. En repartant, il pensait évidemment que les savants chiites étaient de grands hommes. Lors de ma 3e et dernière visite, j'étais cette fois accompagné d'un élève irakien. Avec tout le respect que je vous dois, commençai-je, j'avoue avoir été choqué par le discours que vous avez tenu à notre frère Ibrahim le mois dernier. Comment me faut-il interpréter vos propos? À chaque situation son contexte, répondit Al-Shirazi, un sourire au coin des lèvres. C'est un peu dur. Dur? Ne voulez-vous pas vivre votre foi en toute liberté? C'est mon vœu le plus cher. Eh bien, cette liberté a un prix, la stratégie, mon cher. Elle seule peut nous sauver. Vous comprenez bien que si j'avais reconnu devant Ibrahim la supériorité des chiites, il m'aurait considéré comme un ennemi. Les réfractaires à notre doctrine ne doivent en aucun cas être écartés, sans quoi ils deviendraient nos plus farouches adversaires. Un savant religieux a le devoir de s'adapter à chaque situation. Sa mission, je le répète, est d'unifier la communauté musulmane. Par conséquent, il lui est interdit d'afficher publiquement ses convictions personnelles. C'est la guerre, mon enfant. El Harbou Kidaa, la guerre est une duperie, comme disait le prophète. J'eus envie de lui crier qu'il se trompait, qu'Allah n'ordonnerait pas la mort de l'humanité entière pour sauver un seul homme. Mais je me mordis la langue. Mohamed Taqi El-Moudarissi, le volet politique. À côté d'Al-Shirazi se trouvait son bras droit, responsable du volet politique. Mohamed Taqi El-Moudarissi. La cinquantaine, la barbe dense, les yeux enfoncés dans leurs orbites, il était le gendre d'Al-Shirazi. Son calme était impressionnant. À vrai dire, tout son être exprimait une sorte de gravité maladive. Il faut croire que la fonction qu'il occupait au sein du réseau n'autorisait pas les épanchements affectueux. Son charisme tenait au sérieux qui caractérisait chacun de ses actes et à la qualité de son élocution. Quand il prenait la parole, les mots coulaient doucement de sa bouche. Ses phrases étaient fluides et précises, allant droit au but. Son père avait confié l'éducation religieuse de ses 7 fils à Al-Shirazi. Tous étaient devenus par la suite des grands savants religieux appartenant de près ou de loin au réseau El-Risali. Bras droit du réseau, Mohamed Taqi El-Moudarissi dépendait directement de son beau-père. Tout comme ce dernier, c'était une référence spirituelle de grande envergure. Et il est devenu aujourd'hui un ayatollah. Il présidait l'organisation du travail islamique irakien, Mounatamet El-Amel El-Islami El-Rakia. Derrière la Libye du social se cachait la fonction politique, domaine de prédilection du réseau. Le terme irakien servait à brouiller les pistes, car cette organisation au sein de laquelle se décident les grandes lignes de la stratégie politique était basée à l'époque à Téhéran. Aujourd'hui, elle est transférée en Irak et intervient sur le plan international. Son action portait sur 3 principaux domaines: la publication de documents propagandistes, la collecte d'informations sur la situation des États dans le monde et le recrutement. Le premier journal édité dans son giron, El-Amel El-Islami, le travail islamique, est de distribution très limitée. Le second, El-Shahid, le martyr, est en revanche diffusé aux 4 coins de la planète, notamment par le biais des ambassades iraniennes verrouillées par les risalistes. Leur imprimerie se trouve à Téhéran. Les bureaux du service des renseignements se situent également dans la capitale iranienne, non loin de la maison de Mohamed Taqi El-Moudarissi. Ils sont dotés d'un matériel performant. De nombreux agents de par le monde fournissent la masse d'informations dont le réseau a besoin. Les risalistes ont ainsi constitué une banque de données exceptionnelle. Quant au recrutement, il s'effectuait au sein d'organismes divers comme le Centre culturel iranien de Paris aujourd'hui fermé dont il était le créateur, et il se poursuivait dans les écoles religieuses placées sous le contrôle de l'organisation. Mohamed Taqi El-Moudarissi était donc le maître spirituel de l'école El-Qaem. Parmi les 5 grands chefs du réseau visible, c'était celui que j'estimais le plus. Certes, cet homme était un dangereux islamiste, mais sur qui d'autre pouvais-je me reposer? Il venait généralement le jeudi tenir une conférence sur un thème d'actualité politique. C'était l'occasion de reformer les esprits.
Il venait régulièrement aussi éplucher les dossiers scolaires. Le directeur et les enseignants lui remettèrent leurs rapports. À la lumière des conclusions figurant dans ces rapports, il arrivait qu'il interrompe un programme d'études en cours afin de le remanier. Il décidait aussi du sort des disciples. Un tel serait éconduit pour incapacité, un autre envoyé en mission dans son pays d'origine, un troisième affecté dans une formation économique ou militaire, un dernier propulsé dans une école religieuse apolitique comme celle de Qom, administrée par Al-Shirazi. Dans ce dernier cas, l'élève échappait à sa tutelle. Il prenait également connaissance des dossiers de candidature des futurs élèves. Il était pointilleux à l'excès. Il lui arrivait de se pencher sur un cas plusieurs jours consécutifs. Il prenait parfois même des renseignements complémentaires sur la personnalité du candidat avant d'arrêter sa décision. C'est ainsi que je compris les rendez-vous manqués, les conditions particulières et les lenteurs qui avaient présidé à mon recrutement. Il n'était pas avare de conseils et répétait aux élèves d'éviter de gaspiller l'argent que leur donnait l'école. Il regrettait la futilité des originaires du Golfe, qu'il considérait comme des dilettantes. Cette attitude contribuait selon lui au retard dont souffraient les musulmans. Mais il fallait bien composer. Quand on lui demandait pourquoi alors il leur confiait des responsabilités, il répondait que « les ânes ne se laissent guider que par des ânes ». Notre combat devait être suivi de tous, y compris des imbéciles. Et puis, le portefeuille de ces gens-là était loin d'être vide. Hassan al-Safar, le volet culturel. Le volet culturel était dévolu à Hassan al-Safar. Âgé de 30 ans, étudiant en théologie de son état, mince, la barbe naissante, il ressemblait plus à un mondain qu'à un religieux. Lors de notre première rencontre, je fus surpris par sa voix aussi fine que celle d'une femme. Ses fonctions l'obligeaient à de nombreux déplacements à l'étranger. Du fait de son origine saoudienne, il était chargé entre autres d'infiltrer le corps sunnite dans les couches sociales populaires. Il n'avait ni le charisme ni la force de persuasion d'un Mohamed Taqi el-Moudarisi, et ses ouvrages religieux étaient d'un niveau médiocre. Mais encore une fois, rien ici n'était gratuit. Et c'est au terme de savants calculs que les dirigeants rissalistes l'avaient choisi comme recruteur parmi les gens humbles et les faibles d'esprit. Toutefois, la rumeur courait que la plupart des membres du réseau ne l'appréciaient guère. Je le percevais comme un être faible, influençable, qui aimait à être flatté et sur lequel on ne pouvait jamais compter. Mais c'était tout de même le meilleur chiite saoudien que j'ai rencontré. Il est probable que les dirigeants cachés le surveillaient de près, attendant de le voir défaillir dans sa tâche pour le supprimer. Jeune, il avait quitté l'Est de l'Arabie saoudite pour le Koweït où il avait étudié dans une école religieuse appartenant au réseau. Après le succès de la révolution de Khomeini, il avait gagné l'Iran, et les rissalistes l'avaient placé à la tête du bras gauche du réseau. Il était ainsi devenu le responsable d'un organisme culturel appelé El Taoura El Islamia, l'Itahrir El Jezira El Arabia, la révolution islamique pour la libération de la péninsule arabique, qui servait de couverture à un organe de propagande secrète et dont le siège officiel se trouvait à Téhéran, bien que je n'ai pas pu le vérifier, tant le secret était bien gardé. L'absence du terme « organisation » indique bien que le rôle politique joué par cette structure était secondaire. Le travail souterrain d'Al-Safar résidait essentiellement dans la transformation des sociétés musulmanes vers l'idéal islamique sans lequel la révolution chiite internationale ne peut avoir lieu. En résumé, il s'agissait de substituer discrètement aux pratiques traditionnalistes les idées proprement chiites, et ce, dans la perspective d'un soulèvement des populations à l'échelle mondiale. La méthode, déclinée à l'envi à les étages de la société, était chaque fois identique mais terriblement efficace. La cible prioritaire était l'Arabie saoudite à majorité sunnite, les dirigeants du réseau ne reconnaissant pas la légitimité du pouvoir d'El Saoud ni celui des autres émirs du Golfe. En dehors de l'Arabie saoudite, l'activité d'Al-Safar s'étendait un peu partout dans le monde. Parmi ses nombreux lieux d'action, le plus important était le Centre des jeunes musulmans installé aux États-Unis. Sous couvert de promouvoir la culture islamique, ce centre s'employait à recruter de futurs éléments rissalistes. D'autres structures situées principalement en Europe remplissent le même rôle. Il en existe également au Kenya, en Tanzanie ou en Syrie, à El Saïda Zeyneb, pour ne citer que cette antenne particulièrement active. Al-Safar publiait un certain nombre de magazines, par exemple à Londres la Révolution islamique et au Liban le magazine Afef, traitant de la condition de la femme. Ces parutions cherchaient à concurrencer El Watan El Arabi et El Mustekbil. Le journal El Alem, Le Monde, basé dans la capitale anglaise, dépend également du réseau El Rissali, et non du gouvernement iranien comme le croient certains.
L'objectif consiste bien sûr à inonder le monde arabo-musulman de publications à gros tirage, dont certaines sont même diffusées gratuitement dans les foyers. Celles-ci s'adressent principalement aux sunnites. Leur ligne éditoriale s'évertue à lisser les divergences idéologiques dans le but de rassembler. Parmi les grandes 5 zones d'intervention définies par le réseau depuis 1979, Hassan al-Safar était le premier responsable de la péninsule arabique, le sultanat d'Oman, la Jordanie et le Yémen. Comme les rissalistes furent mis en échec en Arabie saoudite à cause de la forte opposition des sunnites wahhabites, ils durent se replier sur les 2 derniers pays cités. Pour compléter ce tableau, Mohamed Fawzi, un chiite d'origine saoudienne, membre éminent du réseau, était responsable des 4 grandes régions de l'Afrique, Nord-Est, Soudan, Somalie, Éthiopie, Égypte, point de départ de la Révolution, Sud-Est, Kenya, Tanzanie, îles Comores, île Maurice, Sud-Ouest, Cameroun, Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin. Des efforts particuliers étaient apportés sur ces 2 derniers pays en raison de leur importante population d'origine libanaise. Enfin, le Grand Maghreb. Lorsque j'eus achevé mes études à LKM, j'eus à collaborer avec cet homme ainsi qu'avec Cheikh Ahmed, grand spécialiste du Maghreb. Hedi El-Moudarissi, le volet militaire. Frère de Mohamed Taki El-Moudarissi, Hedi El-Moudarissi s'occupait du volet militaire du réseau. C'était un homme au physique robuste, grand, svelte, dynamique, un vrai champion de l'action de combat, sujet à de furieuses colères. Sa voix rauque laissait souvent échapper des accents menaçants. Son influence était grande, tout comme sa passion pour la révolution. Il dirigeait El-Jiba el-Islamia, l'Itahrir el-Bahreïn, le Front islamique pour la libération de Bahreïn. Le terme « Bahreïn » n'avait pas été choisi innocemment puisque l'Iran revendique depuis fort longtemps, même sous le régime du Shah, la propriété de ces 35 îles comprenant une forte population iranienne chiite. La mainmise totale des rissalistes sur le pays mettrait le réseau dans une position de force périlleuse pour les pays du Golfe. De fait, ce front armé est à l'origine des troubles graves que l'archipel traverse depuis quelques années. Tentatives de coup d'État, attentats, émeutes des populations chiites. L'émir de Bahreïn a du mal à enrayer la contestation qui gronde. Ainsi, Sheikh Ali Salman, jeune mollah de 31 ans et sympathisant rissaliste, expulsé du territoire le 15 janvier 1995, prêchait-il la rébellion à la grande mosquée chiite Khawaja de la capitale. Cette zone géographique ressemble à une poudrière. Le front armé installé à Téhéran possède des camps d'entraînement dans le nord de la capitale, mais aussi près de Mashhad, en Iran, au Liban et en Afghanistan, comme j'ai appris en discutant avec des soldats qui en faisaient partie. C'est là que sont formées les troupes du réseau. Il ne s'agit pas de simples appelés armés de baïonnettes, mais de véritables professionnels de la guerre disposant d'un armement ultramoderne, formés aussi bien psychologiquement que physiquement. Les forces armées se divisent en 3 groupes. Le premier, El-Jundi El-Rissali, le soldat d'El-Rissali, réunit des hommes préparés au commando suicide qui vivent en vase clos, maintenus dans un état de perpétuelle transe religieuse. Quand une attaque kamikaze ou un attentat est décidé par les dirigeants du réseau, un de ces guerriers est sélectionné. Le jour de son départ, on lui communique le détail de l'opération. Muni de faux papiers, il traverse les frontières et patiente un mois dans le pays avant d'entreprendre son action terroriste. Durant ce laps de temps, le réseau lui transmet les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, par exemple les contacts des agents en place qui lui fourniront les explosifs et autres matériels. Lorsque l'attentat a lieu sur le sol d'un pays occidental où le système policier est très performant, le soldat revient à sa base dès son forfait accompli. Cela s'appelle le travail terroriste fugitif. Si le pays touché est politiquement instable tel le Liban, l'Afghanistan ou l'Algérie, le soldat reste sur place afin d'effectuer de nouvelles attaques. C'est le travail terroriste permanent. Ces soldats se distinguent par leur sens du dévouement et leur totale obéissance. Ils sont entraînés dans un camp appelé « École du suicide ». Dans ce titre, tout est dit. Il porte le nom de Safwin, d'après le patronyme de Nawab Safavi, un ancien membre du réseau créateur des forces armées rissalistes exécuté par le Shah avant la révolution iranienne. Pour enrôler les premiers soldats rissalistes, Safavi s'était inspiré des méthodes d'un ancien ordre islamique nommé El Hachachin, la secte des assassins. Cet ordre religieux avait inventé au Xe siècle le commando suicide, en s'appuyant sur la fin tragique de l'imam El-Hussein, qui se laissa assassiner pour sauver la cause chiite. Le deuxième groupe,
El-Jundi El-Risali El-Kafi, le soldat secret d'El-Risali, rassemble des spécialistes des explosifs chargés de la fabrication des bombes, des armes chimiques artisanales et du convoiement des armes. Ils sont rapides, efficaces, vifs d'esprit, capables de prendre une décision dans la minute. Le troisième groupe, El-Jundi El-Halaka, les soldats du cercle, forment l'élite de ce combat. Ce sont des organisateurs, trait d'union entre les deux groupes précédents. Une fois leur formation achevée, ils partent à travers le monde collecter des informations pour enrichir les banques de données militaires et préparer le terrain des futures actions terroristes. Ils vivent à l'occidental, en situation régulière, occupant souvent un poste important dans la société civile européenne. Ils représentent par conséquent une menace terroriste latente, d'autant plus grave qu'elle est plus difficile à repérer. Le renseignement est une marchandise comme une autre qui se monnaie auprès de vendeurs peu scrupuleux. Le réseau détient grâce à eux des informations de la plus haute importance sur les forces européennes et américaines. Hedi El-Moudarissi fut propulsé au poste de chef militaire, car il avait vécu longtemps à Bahreïn, où il était reconnu comme un grand savant religieux du degré Hujjatu el-Islam. Je ne lui connais aucun ennemi. C'est un homme respecté et craint. De par ses fonctions de chef militaire, il actionne un grand nombre de leviers dans la structure du réseau. Par ailleurs, il a écrit plusieurs ouvrages sur le sens de la religion, considéré d'une grande portée philosophique par les critiques. Cet individu au cœur d'acier pouvait être tantôt d'une extrême douceur, tantôt d'une dureté effroyable et sans appel. Heureusement, je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Il est vrai qu'il était capable du pire. Au moindre danger pressenti, il faisait supprimer le gêneur. Seul comptait à ses yeux la réussite de la révolution, même s'il fallait pour cela massacrer la moitié du monde. C'était probablement le plus sanguinaire de tous. Faire couler le sang lui paraissait le moyen le plus apte à précipiter le renversement des États ennemis. Il poussait sans cesse à multiplier les commandos suicides. D'ailleurs, il se porta volontaire pour une opération de grande envergure destinée à assassiner plusieurs chefs d'État musulmans au Maroc, lors d'une réunion politique où il devait représenter l'Iran. Comme il bénéficiait de l'immunité diplomatique, il échapperait au contrôle des frontières et pourrait se rapprocher facilement de la cible. Les dirigeants refusèrent toutefois de sacrifier un homme de sa trempe, croyant, mais aussi calculateur. Cela n'empêcha pas Hedi El-Moudarissi d'organiser contre le pouvoir de Bahreïn un coup d'État qui échoua, fort heureusement. L'opération se solda par l'arrestation de 75 rissalistes. Comme son frère Mohamed Taki, Hedi ne portait pas dans son cœur les gens du Golfe. Il disait « L'avenir des Arabes est le grand Maghreb, celui des non-Arabes, la Perse. » Les Maghrébins, en revanche, avaient son estime. Un jour, il me raconta ses voyages, notamment à Tunis où il avait rencontré des éléments islamistes, dont il se garda bien sûr de citer les noms. Il s'était également rendu en Libye, où il entretenait d'excellents rapports avec Abdessalam Jaloud, conseiller de Kadhafi et deuxième homme du pouvoir. Abdessalam Jaloud lui rendit visite en Iran pour mettre au point une politique commune, relative à des opérations terroristes contre les intérêts occidentaux. Hedi El-Moudarissi lui proposa d'ouvrir des camps d'entraînement militaire en Libye, afin de couvrir la zone du Maghreb, et le Libyen lui donna son accord. Mais Kadhafi refusa finalement ce projet. En réalité, le président libyen n'accordait aucune confiance aux islamistes et ne voulait pas prendre le risque de s'enfoncer dans un conflit arabo-musulman, d'autant qu'il désirait améliorer son image aux yeux de la communauté internationale. Mais les liens d'amitié entre les rissalistes et Abdessalam Jaloud se maintinrent. Ce dernier apporta secrètement au réseau sur le compte de l'État libyen une aide financière, logistique et militaire, fournissant même des hommes capables d'accomplir des attentats terroristes contre les pays occidentaux. Au vu des informations que j'ai pu recueillir ou qu'on a bien voulu me laisser voir, le réseau El-Risali participa ainsi à l'attentat des avions de la Paname, Lockerbie et d'UTA, avec la complicité des services secrets libyens et d'Abdessalam Jaloud. Ces attentats horribles étaient conçus comme une riposte dirigée d'une part contre les États-Unis, dont l'armée avait détruit par erreur un avion de la compagnie iranienne quelque temps auparavant, d'autre part contre les autorités françaises pour leur politique néocolonialiste dans les pays africains. Découvrant qu'il avait été doublé, Kadhafi écarta Jaloud du pouvoir, mais il refusa toujours de livrer les espions libyens suspectés d'être impliqués dans l'affaire, ne souhaitant guère que les activités crapuleuses de son ancien conseiller soient dévoilées, ce qui ne l'exonère pas d'autres méfaits. S'il fut trahi sur ce point, cela reste néanmoins un tyran aux mains couvertes de sang. Kadem El-Moudarissi, le volet économique.
Enfin, dernier responsable visible, Kadem El-Moudarissi était la jambe gauche, le patron du volet économique. Frère puiné de Taki et d'Edi El-Moudarissi, cet homme d'alors 35 ans au physique plutôt fragile portait peu l'habit islamique, contrairement à ses aînés. Il préférait revêtir le costume de l'homme d'affaires occidental. Il n'existe pas à proprement parler d'organisme spécifique consacré au volet financier. En fait, chaque branche du réseau possède sa propre autonomie en la matière et fixe son budget selon ses besoins. La révolution islamique pour la libération de la péninsule arabique, la branche dirigée par Hassan al-Safar, tire ses ressources de l'argent de l'Arabie saoudite et des pays du Golfe. Le mouvement de la population musulmane d'Al-Shirazi vit grâce aux dons privés, zakat, Khoms. Le Front islamique pour la libération de Bahreïn, d'Edi El-Moudarissi, est financé par de riches commerçants iraniens. L'Organisation du travail islamique irakien, de Mohamed Taki El-Moudarissi, hérite quant à elle des largesses d'hommes d'affaires fortunés appartenant au gouvernement iranien. Pour éviter les inégalités budgétaires entre les différentes branches du réseau, ses dirigeants décidèrent en 1982 de créer un département économique chargé de gérer les revenus. Un bureau de placement fut ouvert à Téhéran. Il investit en Orient et en Europe dans toutes sortes de secteurs d'activité comme l'immobilier ou l'hôtellerie, puis répartit les profits engrangés entre les secteurs d'El-Risali. Grâce aux qualités de gestionnaire et de fin négociateur de Kadem El-Moudarissi, aidé par son frère Ali Akbar, les recettes du réseau atteignent des sommes vertigineuses. Celui-ci forme ses propres hommes d'affaires qui partent ouvrir des succursales dans les pays scandinaves, aux États-Unis, dans le Golfe, et surtout au Koweït, pays servant de couverture lors du lancement des vastes opérations financières. L'Occident est l'ennemi juré, mais aussi une excellente vache à lait. L'argent issu des pays du Golfe atteint l'Iran et le Liban via la Syrie. Du Liban, il est dirigé vers les Libanais d'Afrique qui se chargent de l'intégrer dans les circuits de la drogue en Europe. Une fois fructifié, l'argent sert à l'achat d'armes et de technologies de pointe afin de doter le réseau du meilleur de la logistique. En dehors du bureau de placement installé à Téhéran, il paraît impossible de localiser le centre nerveux de cette activité. Assurément, le réseau El-Risali possède un grand nombre de participations au capital d'établissements financiers d'envergure internationale à travers une cascade de sociétés écrans. Il entretient aussi des relations étroites avec des banques arabes peu scrupuleuses, l'argent n'ayant pas d'odeur, même au royaume de Dieu. Ces sommes sont destinées aux soldats du réseau. Le terrorisme est un métier, et on a beau se cacher derrière un masque religieux, le dieu argent est aussi très vénéré. Tout nouveau membre d'El-Risali se voit attribuer un salaire à vie, une carte bancaire, un logement, du personnel de maison aux oreilles fines. Un précepteur pour l'éducation des enfants et des tas d'autres avantages. J'ai moi-même bénéficié un temps d'un salaire et des largesses du réseau. La perspective du retour de l'imam caché. Organisation très poussée, remarquablement implantée, tentaculaire même, El-Risali poursuit un seul but. Dominer le monde dans la perspective du retour de l'imam caché. Est-ce, en suivant une stratégie à très long terme que peu de personnes en Occident peuvent concevoir, car ourdis d'après eux, depuis des siècles, les risalistes croient dur comme fer au bien fondé de leur démarche nocive. Ce sont des malfaiteurs à la détermination sans égale. J'ai pu le constater. Tout ordre émanant des instances dirigeantes est exécuté à la lettre et sans délai, puisqu'il provient directement selon eux de l'imam El-Mehdi, détenteur de la vérité cachée, qui légua ses pouvoirs aux savants religieux chiites avant de disparaître. À ce titre, tout membre d'El-Risali se considère comme son soldat, son chevalier protégé par la main d'Allah. Là réside l'essence de son fanatisme. L'imam El-Mehdi est considéré comme le vrai dirigeant secret du réseau, qui continue dans l'ombre d'éclairer les hommes de ses lumières et de leur transmettre ses volontés en perpétuel jaillissement. L'idée consistant à insinuer que le réseau émane des fondateurs de l'islam, donc d'Allah, est judicieuse dans la mesure où elle entretient la confusion chez les faibles d'esprit et les frustrés, les berçant de l'illusion qu'ils tutoient la puissance divine en obéissant aux ordres. Le hadith proclame que tout soldat d'Allah qui périt dans l'exercice de ses fonctions se réincarne auprès du Mahdi pour combattre l'ennemi avec lui et répandre l'islam sur la terre. Cette prophétie est diffusée avec succès auprès des populations chiites et sunnites. Espoir de réincarnation pour les premiers et de plus haute place au paradis pour les seconds. On l'a vu, j'ai pu approcher certains des livres sacrés censés transcrire la parole de l'imam El-Mehdi et enfouis selon la tradition près des mausolées des imams infaillibles.
Il s'agit à l'évidence d'une pieuse imposture ourdie au fil du temps, et il est probable que le réseau m'a volontairement laissé accéder à ces textes pour me faire adhérer à sa prétendue légitimité religieuse. Faire croire aux adeptes que le réseau est l'émanation du prophète Mohammed constitue l'arme absolue. L'art de la mystification fonctionne ici à plein pour susciter le sentiment d'illumination chez les jeunes recrues terroristes. Ces ouvrages retracent l'histoire d'Adam jusqu'à la fin du monde. Leur contenu se veut d'une précision clinique. Ils déterminent les règles de vie du réseau et sa stratégie dans le cadre de la guerre sainte qui doit conduire à l'avènement de l'Empire musulman. Cette guerre, dont il est écrit qu'elle a commencé le jour de la naissance de Mohammed, en 571, et qu'elle doit s'achever en l'an 2299, est d'une envergure et d'une durée inimaginables si l'on raisonne à l'échelle de la vie d'un individu. Elle se partage en 12 générations réparties sur 4 périodes. Chaque génération dure 144 années et compte 12 plans de 12 ans, eux-mêmes découpés en 4 périodes de 3 ans. La 10e génération couvre la période entre 1867 et 2011. Les actions menées par le réseau au cours des 36 années précédant sa fin visent, selon les rissalistes, à démontrer à la communauté internationale que l'islam est une force invisible et indestructible. La dernière religion du dernier prophète et sa civilisation, la dernière de toutes. D'après eux, El-Mehdi ressurgira quand auront été réunis les drapeaux des peuples suivants: l'Iran, le noir, le Grand Maghreb, le jaune, et le Yémen, le blanc. Alors Israël sera encerclé. Voici, traduit librement, les 10 hadiths qui annoncent, pour les rissalistes, le retour de l'imam El-Mehdi et sur lesquels ils fondent leur stratégie. Premièrement, après moi, Mohammed, il y aura les califes, les rois arabes, les rois non arabes, puis les rois despotiques, les dictateurs et les tyrans. Pour les rissalistes, cette parole sacrée a pris corps lorsque la dynastie des Abbassides s'est effondrée et que l'Empire ottoman, la royauté non arabe, Ajam, a triomphé, mettant les Arabes sous la domination des Turcs. Deuxièmement, l'union des deux plus grands ennemis de l'islam, les Juifs et les chrétiens, aura lieu pour combattre et affaiblir l'islam. Les chrétiens ont longtemps condamné les Juifs pour avoir permis l'assassinat du Christ. Inversement, ces derniers reprochent aux premiers leur rejet du judaïsme et leur non-reconnaissance du prophète à venir. Les rissalistes estiment que cette ancienne rivalité a cessé après la Seconde Guerre mondiale, unissant les adeptes de l'Ancien et du Nouveau Testament dans une volonté commune de combattre le danger musulman. Troisièmement, un temps viendra où il y aura des tours et où l'espace sera soumis aux lois des hommes. Le développement de la société moderne, gratte-ciel, avions, téléphones, ainsi de suite, serait l'illustration de cette prophétie. Quatrièmement, un temps viendra où le monde islamique sera morcelé sous la domination des Romains. La colonisation et le partage des pays du monde arabo-musulman par l'Occident, après la chute de l'Empire ottoman, constituent le 4e signe. Cinquièmement, lorsqu'on verra les Juifs et les Arabes s'asseoir à la même table pour négocier un traité de paix, cela annoncera la chute imminente d'Israël et le retour d'El-Mehdi. La création de l'État d'Israël en Palestine après la Seconde Guerre mondiale serait un autre signe annonciateur du retour de l'imam El-Mehdi. Le Coran et le Hadith précisent que la chute d'Israël aura lieu sous la pression des Persans d'Orient, les Iraniens, et des Amazighs, les Maghrébins. Les pays musulmans seraient alors gouvernés par des despotes avec lesquels il sera illicite de traiter, et cette période serait marquée par l'émergence de 2 puissances mondiales, l'une athée, l'autre non pratiquante. La première correspondrait à l'ex-URSS, la seconde aux États-Unis et à l'Europe. Enfin, une autre parole prédit qu'une importante fédération qui semble désigner l'URSS s'écroulera, permettant à certaines de ces anciennes républiques de s'unir au monde islamique. Sixièmement, de petits drapeaux noirs se dresseront en terre persane, sous l'autorité d'un descendant de la famille du prophète, dont les partisans seront des soldats de Dieu et d'El-Mehdi. Il détruira El-Basra, Bassora, ville phare de l'Irak sous les Abbassides, sans pouvoir la conquérir, et il mourra dans l'amertume. Les rissalistes voient dans cette parole l'annonce de la révolution iranienne de Khomeini. Une autre prédiction indique l'apparition de grands drapeaux noirs hissés par El-Khourasani, du nom de la ville perse de Khorassen, aujourd'hui Mashhad, en Iran, qui détruira El-Basra, colonisera l'Irak et s'arrêtera aux portes de Jérusalem. Cela annoncerait une nouvelle révolution contre le gouvernement iranien dans un avenir proche. Septièmement, gare aux Égyptiens du peuple Amazigh, ils élimineront tant d'Égyptiens qu'il ne restera qu'un homme pour 10 femmes. Ils s'installeront alors sur le trône du pays
et se dirigeront vers les portes de Jérusalem pour se joindre au drapeau noir d'El-Khourassani. Cette parole sacrée révélerait la création d'un État islamique dans le Grand Maghreb, en terre amazighe. Les rissalistes, s'appuyant sur différents hadiths, voient cela se produire de la façon suivante. D'abord, la mise à l'écart du despote d'Ifriqiya, Tunis, ennemi de l'islam et des musulmans. Autrement dit, le président Bourguiba. Ce qui eut lieu. Celui-ci rendra l'âme au moment où grondera la clameur islamiste à Tunis et dans tout le Maghreb. Le roi Hassan, considéré comme le dernier roi fort des Alaouites du Maroc, mourra à son tour, ce qui entraînera une forte instabilité politique jusqu'à l'arrivée dans son pays d'El-Kindi, Poiteux, ou originaire de la tribu amazighe Kindi, qui procédera à l'unification des musulmans. Dressant les drapeaux jaunes, il rassemblera le Maroc et les pays riverains au sein d'un État islamique. L'Égypte tremblera comme les pays occidentaux. Huitièmement, les drapeaux blancs sortiront du Yémen sous la conduite d'El-Yéméni. Après une longue période d'instabilité politique au Yémen, un chef unira le peuple. Il envahira l'Arabie saoudite et se dirigera vers Jérusalem pour retrouver les drapeaux noirs et jaunes. Les Juifs seront alors massacrés et la ville sainte libérée. Neuvièmement, la réunification des États islamiques aura lieu sous la bannière de l'imam El-Mehdi. En réalité, les rissalistes ont déjà entrepris cette réunification. Dixièmement, l'antéchrist incarné par El-Soufiani, nom d'origine juive, colonisera les 5 États Kouar, Palestine, Jordanie, Liban, Syrie et Irak. L'État d'Israël couvrira la région entre le Nil et Euphrates, et la corruption et l'injustice seront reines. C'est alors que l'imam El-Mehdi surgira pour libérer Jérusalem. Le Christ, qui selon l'islam n'est pas mort, sera à ses côtés. À cette période, les musulmans seront unis. El-Mehdi déclarera la guerre à l'Occident, vaincra et dominera la planète sur laquelle l'islam restera la seule religion. Tels sont, selon les rissalistes, les 10 signes annonciateurs du retour de l'imam El-Mehdi. La manipulation se poursuit donc par l'interprétation tendancieuse de textes sacrés. La religion devient entre les mains des exégètes une arme plus redoutable que les bombes et les canons. Tout un peuple ahuri et galvanisé risque de se soulever au nom d'une cause sacrée outrageusement détournée. La stratégie du réseau. J'ai eu accès aux détails de l'interprétation de la 10e génération, 1867 à 2011. La période 1975 à 1999 notamment, est instructive. Ces informations ne sont pas à prendre à la lettre, et certainement pas leur date, qui peuvent avancer ou reculer selon l'évolution de la situation mondiale. Le but est essentiellement de faire état de l'information interne dispensée par le réseau. 1975 à 1987. Le réseau El Rissali multiplie ses aides à destination des mouvements islamistes et intensifie la propagation des idées révolutionnaires dans toutes les couches de la communauté musulmane. La fin de cette période célèbre sa première grande victoire, la création d'un État islamiste en Iran. 1987 à 1999. L'objectif porte sur différents points. D'abord, provoquer la création en Asie d'un second État islamiste, même si celui-ci n'est pas chiite. Les pays visés sont l'Irak, le Liban et l'Afghanistan. Puis poursuivre la déstabilisation des États en Afrique du Nord pour faire émerger un régime islamiste d'apparence sunnite, mais allié aux chiites. Les pays visés sont l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie et le Soudan. Ensuite, intensifier les actes terroristes contre les pays occidentaux. Liquider les opposants à la révolution iranienne, les pro-israéliens et les pro-occidentaux. Enfin, réorganiser le réseau, redistribuer les postes clés et unifier les divers mouvements islamistes sous le contrôle d'El Rissali. Nous l'avons vu après la révolution iranienne. La plupart des branches stratégiques du pouvoir furent monopolisées par les terroristes rissalistes. Radio, télévision, presse écrite, services de renseignement, casernes, ambassades, banques. Khomeini garda seulement son titre suprême Wilayat al-Faqih, 7e degré spirituel selon la doctrine chiite. Le réseau espérait emparer ensuite Hussein Ali el-Muntadiri, un rissaliste à part entière. L'Iran deviendrait alors l'État de tous les musulmans, le 5e empire islamique, avec Qom pour capitale. Au terme de négociations houleuses avec le parti au pouvoir, les rissalistes durent réviser leurs ambitions, conscients de la nécessité de protéger le changement en cours pour progresser plus sûrement vers la propagation universelle du chiisme. Voici le détail de ces négociations. Khomeini nomme Hussein Ali el-Muntadiri, son successeur légitime, l'héritier du titre Wilayat al-Faqih.
El Risali retire ses agents non iraniens de la garde révolutionnaire, qui passe sous le commandement d'El-Muntadiri. Ce corps armé devient une troupe d'élite vouée à la défense du titre suprême, Wilayat al-Faqih. Le réseau restitue les rênes de la presse audiovisuelle et écrite sous réserve de pouvoir continuer à y propager ses idées. Ses membres peuvent désormais présenter leur candidature aux élections locales et nationales. Le réseau accepte de libérer les ambassades mais conserve le droit de les utiliser en temps utile. Il a toute liberté pour soutenir les mouvements islamistes dans le monde à partir du sol iranien. Le gouvernement iranien contribue au financement du réseau et met à sa disposition les outils de l'État et son aide militaire. Le réseau reste propriétaire des biens immobiliers obtenus lors de la Révolution, terrains, écoles, goulags, etc., mais participe à la défense de l'État et le soutient dans sa lutte contre le régime irakien. Si celui-ci est renversé, El Risali en prendra le pouvoir. Ces accords renforcèrent la puissance du réseau El Risali en Iran. L'image publique de l'Iran était officiellement sauvegardée, mais les concessions étaient minces, voire inexistantes. Cela permit au réseau de créer à l'intérieur du régime iranien un micro-État pouvant acheter secrètement des armes à l'étranger et concrétiser toutes sortes d'opérations illégales. Désormais, il pouvait utiliser à son aise le régime comme bouclier et comme tremplin pour accélérer la guerre mondiale islamiste. Le plan stratégique du réseau couvrant la période 1987 à 1999 se divise comme prévu en 4 périodes triennales. Celle-ci montre de façon criante la folie de ces hommes qui se grisent du sang de leurs victimes. 1987 à 1990, le réseau accélère l'implantation des mouvements islamistes dans les pays musulmans. Un groupe de personnes choisies dans chacun d'eux vient en Iran recevoir une solide formation. Ensuite, ces personnes retournent dans leurs pays respectifs avec une mission de propagande, de recrutement et de déstabilisation. Les critères de sélection étaient les suivants. Le candidat devait avoir entre 17 et 24 ans, être ouvert aux diverses doctrines de l'islam, être fasciné par la révolution iranienne, s'intéresser au chiisme, haïr l'Occident et le pouvoir en place, aimer les voyages, avoir le sens du risque, du sacrifice, de l'obéissance, enfin être vif d'esprit et indépendant de sa famille. Plusieurs groupes de terroristes furent constitués en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Égypte. Le réseau porta ses efforts sur le territoire algérien afin de fortifier le mouvement de Bouya Ali, mort le 3 février 1987. En vain, car cette organisation fut interdite par la Cour de sûreté de l'État en juin 1987. Le réseau forma ensuite le Djihad islamique en Égypte, où il avait semble-t-il orchestré l'horrible attentat du 6 octobre 1981. Qui mit fin à la vie du président Anwar as-Sadat, ardent défenseur de la paix. La méthode était simple, recruter à l'intérieur des pays des partisans dans toutes les couches de la société pour tisser une toile assurant la propagande et l'espionnage. Préparer une élite à prendre le pouvoir. Stocker près des zones sensibles des armes et des explosifs pour armer un noyau dur de soldats illuminés, capables d'opérer à tout moment des commandos suicides. Dans le même temps, surveiller tout mouvement islamiste ayant germé à l'initiative de révolutionnaires indépendants, et le noyauter à brève échéance. Ce travail était rendu possible par la présence de bureaux d'observation partout dans le monde. Parallèlement à la déstabilisation des pays arabo-musulmans, les taupes infiltrées dans la plupart des pays occidentaux attisaient le futur brasier des terres impies. 1990 à 1993. L'objectif est de faire trembler les Occidentaux par la multiplication d'actes terroristes et l'envoi régulier de menaces aux responsables politiques. Le but est de démontrer la puissance inflexible de l'islam. La guerre était déclarée. Les attentats fauchaient les conspirateurs, les néocolons, mais aussi des femmes et des enfants. Nul n'était épargné. En cela, il s'agissait de tester les Occidentaux, de manière à recadrer la méthode de combat, si des points faibles apparaissaient tant chez l'ennemi que dans le réseau. Cette nouvelle guerre opposait les forces de l'ombre à des millions d'innocents désarmés qui devenèrent d'un instant à l'autre des torches humaines. Elle semait la désolation et la panique dans les familles. Je n'oublierai jamais le discours tenu par un conférencier à l'école LKM, quelques heures après l'attentat ignoble qui fit presque 300 morts à Beyrouth en 1983, 241 marines, 58 militaires français. Réjouissons-nous car ce jour célèbre une grande victoire. Nous avons fait du Liban un cimetière pour les Occidentaux. D'ici quelque temps, un État islamiste s'y dressera. Ce sont des jeunes comme vous qui ont permis la réussite de cette opération. Ils se sont sacrifiés au nom d'Allah et se trouvent à présent à ses côtés.
Bientôt, ce sera votre tour d'accomplir votre mission de soldat contre les impies. Cette phase où l'esprit de vengeance s'élevait de toutes parts, et où la suspicion rôdait vit également l'anéantissement des mouvements islamistes rivaux, soit par délation, soit par liquidation pure et simple de leurs dirigeants. Les contacts avec les terroristes de tous bords se multiplièrent, comme l'envoi des taupes à destination de l'Occident. D'après les chiffres auxquels j'ai eu accès, 10 000 agents s'infiltrèrent ainsi sur les territoires français, anglais, belges, espagnols et américains. En apparence pacifistes et anti-islamistes, ils étudiaient dans les universités, géraient des hôtels, des restaurants, travaillaient dans des banques, ainsi de suite. 1993 à 1996. Le réseau révise ses relations avec l'État iranien. Quelques années plus tôt, au début de 1985, un conflit a éclaté avec les partisans du Parti populaire de Khomeini qui ont pris les rênes du gouvernement. Le réseau décide alors de procéder à une purge qu'il nomme la réorganisation à l'intérieur de la maison. Des armes et des explosifs sont acheminés vers l'Occident, notamment via l'Italie et l'Allemagne. Les opérations de déstabilisation sont poursuivies au sein des pays arabo-musulmans, Irak, Liban, Jordanie, Palestine. Le réseau agit de façon redoutable en Afghanistan, tremplin vers les pays musulmans russes, et met au point un coup d'État en Tunisie. L'Égypte lui résiste, mais il remporte un vif succès au Soudan. Ce convoiement d'armes pour lequel le réseau collabore avec l'ETA, l'IRA et des groupuscules nazis, selon la règle « l'ennemi de mon ennemi est mon ami », démarré en 1984, s'achève apparemment en 1996. Il est difficile d'en estimer l'importance. 1996 à 1999. Analyse de la situation politique internationale afin de préparer le prochain plan de guerre. La deuxième vague terroriste doit s'étaler jusqu'en 2004. De fait, elle a commencé, en particulier en France. De même, le programme d'infiltration des pays étrangers est bien amorcé. Les membres marocains du réseau sont envoyés en Espagne, les Algériens en France, les Tunisiens en Libye, les militants du Golfe en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique, les Égyptiens en Grèce, les Turcs et les Kurdes en Allemagne, les Irakiens et les Iraniens en Europe de l'Est. Heureusement, tout ce dont les terroristes rissalistes se targuent n'est pas forcément vrai. Ils ne gagnent pas sur tous les tableaux. Le Grand Maghreb tient encore debout. Si l'Algérie se noie dans un bain de sang, rien encore ne laisse supposer que les troupes islamistes clandestines vont l'emporter. L'Afghanistan, si convoité, leur a échappé. Lors du retrait des Soviétiques, Burhaneddin Rabbani, un farouche opposant au réseau, s'est emparé du pouvoir. Le réseau a essuyé à cette occasion une sévère défaite. Certains lecteurs peuvent donc être tentés de penser que les faits consignés ici sont volontairement grossis. Comme j'aimerais leur donner raison. Mais El Rissali ne s'apparente en aucune manière à un simple mouvement islamiste. Il s'agit d'un organisme occulte dont les partisans sont répartis stratégiquement sur l'ensemble des continents sous diverses couvertures, allant des régions isolées aux grandes capitales et occupant parfois des postes à haute responsabilité. Leur volonté de domination est d'autant plus forte qu'ils sont persuadés d'avoir pour rivaux les sionistes dans leur conquête du monde. C'est une lutte sans merci qui est engagée, une lutte qu'ils déclarent avoir commencé depuis des siècles. Aussi la folie terroriste n'a-t-elle pas fini de nous torturer. Voilà donc ce que j'ai découvert entre ma 18e et ma 20e année lors des mois passés à l'école LKM. Ce que j'ai découvert, ou qu'on a bien voulu me laisser découvrir. À force de lecture, d'entretien, de déduction, j'ai pu reconstituer une partie du puzzle de l'organisation et de la stratégie secrète d'El Rissali. Tout cela en continuant de croire malgré tout au bien fondé d'une révolution islamique, avec la peur que ses chefs ne découvrent que je savais des choses que j'aurais dû ignorer, et avec l'angoisse montante d'être moi-même manipulé. Ce témoignage s'adresse aux consciences endormies des hommes politiques du bloc occidental. Que font les gouvernements pour enrayer cette déferlante meurtrière? Plus les jours passent, plus la guerre est proche. Sans le retour de la paix dans les pays musulmans, l'Occident ne peut envisager l'avenir avec sérénité. Pensons un seul instant que nos enfants risquent de voir demain le ciel couvert de cendres. Oublions les différences de race, de couleur de peau, les blessures du passé. Pensons à la vie. Pensons à affronter avec la volonté du cœur cette réalité sinistre qui ne se dérobe que pour mieux frapper. Mission spéciale. Les responsables d'El Rissali sont attentifs aux événements mondiaux et ont remarqué qu'il était opportun de me désigner pour une mission en Tunisie. Cela s'est produit après l'accession de mon beau-frère, Salah Karkar, au poste de dirigeant de MTI, en remplacement de Ghanouchi.
Pour eux, cette opportunité ne doit pas être laissée de côté, car elle ouvrirait la voie à l'établissement de liens directs avec les mouvements islamiques tunisiens. Après avoir pris conscience que mon recrutement et ma formation à l'école LKM ne relevaient en aucun cas du hasard, mais étaient minutieusement planifiés pour cette mission, j'ai quitté l'Iran en direction de l'Europe. C'est là que j'ai commencé à nouer des contacts. Cela englobait non seulement mon beau-frère, mais aussi tous les groupes ou individus islamistes, qu'ils soient chiites ou sunnites, que j'ai pu rencontrer lors de mon voyage. Cette expérience pratique m'a permis de comprendre avec précision le fonctionnement des islamistes et leur manière de penser. J'ai également saisi comment ils élaborent des plans à long terme, en plaçant la préoccupation pour les individus au cœur de leurs actions. Leurs objectifs idéologiques religieux priment sur tout autre aspect, quel qu'en soit le coût. Mon nouveau responsable. La seconde année, la direction de l'école remplaça auprès de moi Abou Mustapha par Cheikh Jamel, un Marocain considéré comme un grand maître des questions politico-religieuses, qui collaborait régulièrement sous le pseudonyme de Mehdi Atlas au journal El Shahid, appartenant au réseau. Cette décision était réfléchie. Aux yeux des dirigeants de l'école, il fallait faire taire mes hésitations pour me préparer à entrer en action. Entre les mains expertes de mon nouveau mentor, je finirais par me plier à l'ordre rissaliste. De fait, ce changement porta ses fruits. À mesure que mes maîtres m'enseignaient l'art et la manière de me conduire en toutes circonstances, je devins un élève studieux, mûr pour la guerre. La guerre de religion, certes, mais surtout la guerre. J'appris comment rédiger une lettre codée, falsifier un passeport, filer un ennemi sans que celui-ci le sache, installer des écoutes, déjouer la traque policière, répondre à un interrogatoire. On m'enseigna aussi, à moi qui n'ai jamais eu aucun goût pour la violence, les bases du maniement des armes et des explosifs. Bref, on m'initia à toutes les techniques utiles à un espion islamiste débutant dans la carrière. Au fond, cela m'excitait. Cette formation me laissait présager une vie extraordinaire, soumise au danger mais trépidante. La violence, quand elle est parée des attraits de l'aventure, a le don d'éveiller les ardeurs de l'individu le plus flegmatique. Pire, elle le place sur un piédestal. De là, sur les hauteurs, le sentiment d'appartenir à une élite singulière vous monte à la tête, si bien que le commun des mortels, ces insectes désemparés, vous semblent infiniment médiocres. Vous vous sentez un surhomme, détenteur d'un pouvoir considérable. Vous avez le sentiment d'appartenir à une famille unie, la seule qui compte désormais, celle de la théorie et des armes. Les rissalistes connaissent parfaitement cette sorte d'extase qui flatte l'orgueil des jeunes gens, et ils savent en jouer de 1000 manières. Plan d'infiltration. Hedi El Moudarissi me convoqua un matin dans son bureau de Téhéran. La pièce était décorée dans le style oriental, avec des bibelots et des pans de bois sculptés, une ambiance feutrée, des lumières tamisées, des parfums délicats. Tout le contraire de la rudesse terroriste. Dans les couloirs rôdait une faune étrange constituée d'individus silencieux, au visage fermé, glissant sur le sol comme des félins somnambules. Là se trouvaient des religieux rissalistes mais aussi des personnages ressemblant à des hommes d'affaires, des enfants qui jouaient aux cartes en attendant on ne sait quelle récompense, des vieilles femmes qui mâchonnèrent des prières, des nécessiteux. En fait, le bâtiment abritait les agents des services secrets du réseau. C'est là que convergeaient, depuis les 4 coins de la planète, les rapports d'activité des rissalistes, pour y être traités, analysés, archivés. Sans trop savoir pourquoi, j'étais fier de me trouver dans cet endroit. Sans doute prenais-je subitement conscience de l'importance que les dirigeants m'accordaient. « Asseyez-vous », commença Hedi El Moudarissi. « Voilà plusieurs mois que je vous observe. Vous avez fait de grands progrès depuis votre arrivée à l'école. Cependant, je suis contraint de le mentionner. Vous succombez facilement à la rêverie. C'est là, je suppose, la manifestation de votre amour de Dieu. Mais notre Seigneur exige aussi que nous soyons vigilants, actifs, autrement dit que nous défendions l'islam. Je cherche simplement à comprendre le message de Dieu. Son message est clair. Les paroles de l'imam El-Mehdi ne laissent aucune équivoque à ce sujet. À présent, il s'agit de savoir de quelle façon vous envisagez l'avenir. Voulez-vous combattre à nos côtés, ou pensez-vous que nos efforts pour faire de vous un être honorable seront vains? À ces mots, je sentis la peur me titiller, devinant comme une menace dans les propos du grand chef militaire. Hedi El Moudarissi venait de me lancer un ultimatum. Puisque j'étais nourri et blanchi aux frais de la princesse depuis presque 2 ans, je devais des comptes. Bien sûr, je veux servir l'islam au nom de l'imam El-Mehdi, répondis-je avec prudence. Mais qu'attendez-vous de moi exactement? Que vous deveniez un être honorable, je vous l'ai déjà dit.
Je vous écoute, monsieur. Maître Cheikh Jamel vous a parlé longuement des pays du Maghreb. Nous voulons aider la Tunisie à sortir de l'ornière. Pour cela, il est nécessaire de renverser Bourguiba et d'instaurer un État islamiste, dont vous serez bien sûr l'un des piliers. Je vais vous remettre un dossier complet sur les mouvements révolutionnaires locaux. Vous y trouverez également un exposé circonstancié sur la vie politique de la Tunisie et des pays voisins. Nous connaissons parfaitement la plupart des factions liées au parti MTI, à l'exception d'une seule, celle que dirige votre beau-frère Salah Karkar. Ah, l'excellent Salah Karkar, m'exclamai-je avec ironie. Est-ce qu'il vous apprécie? Oui, je crois, mais moi j'ai peu confiance en lui. À mon sens, c'est une erreur de vouloir traiter avec cet individu, osais-je, heureux d'avoir à donner ce conseil avisé à l'un des plus hauts dirigeants du réseau. Soyez rassurés, nous avons les moyens de contrôler n'importe quel type de situation, susurra Eddie El Moudarissi, un air de satisfaction sur le visage. Sachez que je nourris à votre égard de grands projets d'avenir. Ah, êtes-vous digne de servir la Tunisie? J'aime mon pays, en effet. Alors, vous serez l'un de ses chefs les plus remarquables. Vous me flattez, je ne mérite pas tant d'honneur. Allez, cher Falahi, prenez votre destin à bras-le-corps. En quoi consistera ma mission? Vous devrez convaincre votre beau-frère de collaborer avec nous, mais je vous fournirai plus de détails par la suite. Lisez d'abord ce dossier. Nous nous quittâmes en nous serrant la main chaleureusement. Eddie El Moudarissi m'avait corrompu un peu plus. J'ai été aux anges, survolté, prêt à prendre les armes, pressé de partir, de conduire mon pays sur les chemins de la liberté, de servir Dieu et son messager l'imam El-Mehdi. En fait, je venais de mettre un pied dans la tombe. Je n'imaginais pas une seule seconde que j'étais désormais un apôtre armé des forces du mal et que j'allais peut-être avoir à répandre le sang d'innocents sur ma terre sacrée. Le lendemain, mon poste fut transféré à Téhéran. Chaque matin, je me rendais en taxi comme la discrétion l'y oblige dans les bureaux des services secrets d'El Risali, afin d'y recevoir une formation complémentaire. Celle-ci comportait toutes sortes de données ethniques, politiques, économiques, militaires, psychologiques sur le Maghreb, ses chefs d'État, ses principaux responsables islamistes, les personnalités appartenant à la police, à la haute administration, à la finance. Lors de ces cours, mes maîtres me décrivaient les spécificités de mon futur rôle d'organisateur, à savoir la formation des cellules de poseurs de bombes, la diffusion des idées révolutionnaires au sein des communautés sunnites, la préparation des manifestations populaires, préliminaires à la révolte religieuse, etc. À cette occasion, je pris de nouveau conscience de la puissance du réseau et de sa conception quasi névrotique de l'islamisme mondial. Mais seul comptait dorénavant l'espoir de voir naître bientôt un État religieux dans mon pays. Le reste m'importait peu. Ma discussion avec Eddie El Moudarissi m'avait fait l'effet d'un électrochoc. La Tunisie m'attendait. Quelques jours plus tard, Eddie El Moudarissi me convoqua de nouveau. Quand j'entrai dans le bureau du chef, j'eus l'agréable surprise d'y trouver mon ami de Paris, Abou Ahmed. « Que fais-tu là » lançai-je en ouvrant grand les bras. « Je suis spécialement venu pour toi. » « Pour moi, vraiment ? Et comment, aujourd'hui, tu vas prêter serment ? Que veux-tu dire ? Tu fais partie des nôtres, à présent. Dans quelques jours, tu partiras accomplir ta première mission. Mais avant cela, il te faut jurer fidélité à notre cause pour le restant de tes jours. » Eddie El Moudarissi gardait un silence religieux, mais son sourire témoignait de sa jubilation intérieure. Il semblait éprouver un véritable plaisir physique à ce spectacle. Une nouvelle recrue allait courber l'échine, se soumettre à l'ordre rissaliste, sacrifier sa vie à la guerre sainte. Ce rituel du serment le récompensait chaque fois de son propre sacrifice. Le sang révolutionnaire se mariait au sang de Dieu. Quel moment de grâce! Je reculai. « Dis-moi, Ahmed, tu as tout manigancé dès le début de notre rencontre pour me faire entrer dans le réseau, c'est cela? Tu n'es pas heureux de servir ton pays? Réjouis-toi plutôt. Écoute à présent comment nous allons procéder. Pour l'exécution de ta mission, tu agiras sous l'autorité de 3 camarades. Hassan El Safar, le responsable du volet culturel, Mohamed Faouzi et son frère, El Cheikh Ahmed, tous les deux chargés de diriger les rissalistes tunisiens et ceux du Grand Maghreb. Comment? Je refuse d'être commandé par ces individus, m'écriai-je. Que t'arrive-t-il? Tu as perdu l'esprit? Fit Abou Ahmed interloqué. El Cheikh Ahmed a la réputation de ne jamais tenir sa parole. Les élèves le surnomment le menteur. Quant aux 2 autres, ce sont des fainéants. Ils n'ont ni le poids ni le sérieux de notre vénérable Eddie El Moudarissi ici présent. Si tu commences à te fier aux racontars, tu es perdu, jeta Abou Ahmed.
Il y a forcément un fond de vérité dans ce qu'on entend sur leur compte. Les gens parlent à tort et à travers, tu le sais bien. Et puis, tu n'auras pas à traiter avec eux. En réalité, tu dépendras directement de moi. Je serai ton intermédiaire. Ah, d'accord, ça change tout. Alors, est-ce que tu vas prêter serment? Dit Abou Ahmed en se rapprochant de moi. Je décidai de jouer le tout pour le tout. Je ne peux pas jurer fidélité pour ma vie entière. Pour être tout à fait franc, je doute certains jours de l'utilité de nos objectifs. Un silence oppressant s'étendit. Seul Eddie El Moudarissi, les sourcils froncés, tapotait des doigts sur son bureau. Enfin, il s'adressa à moi. « Vous êtes un curieux garçon, Falahi. Reviendriez-vous sur votre décision ?» Je ne peux pas jurer fidélité pour ma vie entière car je ne suis pas sûr que le réseau soit totalement dans la vérité. Je souhaite m'engager sur une période d'1 an. Je souhaite également être libre de choisir mes missions. Cette procédure est inhabituelle, répondit Eddie El Moudarissi. Cela dit, je veux bien faire une exception. Tout ce que je vous demande, c'est de convaincre Salah Karkar de collaborer avec nous. Qu'il comprenne que, sans l'aide du réseau, jamais il ne parviendra à renverser le gouvernement de Bourguiba. Faites-moi confiance, je saurai le convaincre. La suite de la discussion fut plus détendue. Je prêtai serment de fidélité à la cause rissaliste pour 1 année, ainsi que je l'avais demandé. Retour en Europe. Une fois les faux passeports et les visas préparés, le jour du départ arriva pour Abou Ahmed et moi. La femme d'un agent rissaliste vivant à Bruxelles était également du voyage. Elle se faisait passer pour l'épouse d'Abou Ahmed. Sous son tchador noir, elle dissimulait des documents codés top secrets relatifs à l'activité du réseau en Europe, à l'intention de son véritable mari. Un taxi nous emmena tous les 3 à l'aéroport de Téhéran. J'allais voyager sous le pseudonyme de Falahi Hassan Mohamed. Habillé à l'occidental, je devais me faire passer pour un étudiant irakien. Afin de coller parfaitement à son personnage, j'avais été entraîné à me comporter comme ces derniers, à user des mêmes tics de langage. De plus, on m'avait appris un certain nombre de formules magiques à prononcer mentalement selon les circonstances. Par exemple, au moment de remettre mon passeport à la douane, avant de monter dans l'avion, de contacter telle ou telle personne, etc. Cela pour échapper au mauvais sort. Nous l'avons vu, le réseau verse également dans l'irrationnel. Lorsque l'avion de la compagnie Lufthansa décolla, j'éprouvai un grand soulagement. Certes, j'avais été heureux de vivre ces 2 années en Iran. La ferveur religieuse du schisme iranien, les excursions dans les sites historiques, la rencontre de personnalités illustres, l'étude de l'exégèse coranique, la beauté de certains paysages, les promenades dans les rues de Téhéran à la recherche de l'inconnu, tous ces moments qui avaient façonné mon quotidien, comptaient parmi mes meilleurs souvenirs. Mais la perspective de retrouver les couleurs éclatantes de l'Occident, son modernisme, le foisonnement de sa population me rendait fou de joie. Les hôtesses de l'air ôtèrent leur tchador, laissant apparaître leur chevelure blonde, comme une coulée d'or. Quelle beauté! Comme Dieu avait bien conçu les choses. Tel était mon sentiment en octobre 1984. Nous atterrîmes à Amsterdam, via Francfort. Les soldats partant en mission à l'étranger n'effectuent jamais de vol direct. Déjà, lorsque j'avais gagné l'Iran pour la première fois, j'avais fait 2 escales avant de prendre le bus à Istanbul jusqu'à Téhéran. Dès notre arrivée en terre hollandaise, Abou Ahmed joignit par téléphone un membre du réseau pour lui fixer un rendez-vous à la gare ferroviaire. Quelques heures plus tard, nous montions dans le train en direction de Bruxelles. Auparavant, Abou Ahmed avait discrètement remis certains des documents codés à son contact rissaliste installé dans la capitale néerlandaise. Durant le trajet, il tenta d'amener la conversation sur les réserves dont j'avais assorti mon engagement dans le réseau, mais je fis mine de ne pas entendre. Dès lors, il régna entre nous un silence gênant. Une fois parvenu à destination, le véritable époux de la jeune femme, un certain Abou Ali, nous accueillit sans effusion excessive et nous conduisit au centre culturel rissaliste de Bruxelles, où je séjournai 2 jours avec Abou Ahmed. Ce local était un appartement situé dans un immeuble ancien du centre-ville. L'entrée était surveillée par un homme qui feignait de lire le journal. Son regard dévisageait chaque nouvel arrivant puis replongeait dans les pages froissées de son quotidien. Une porte donnait sur un escalier de service, généralement emprunté par les personnalités ne souhaitant pas être vues des occupants de l'immeuble. Dans l'appartement se trouvait une bibliothèque contenant la plupart des publications des réseaux islamistes. Je vis circuler dans ce repère de brigands quelques notables. D'après ce qu'ils m'ont dit, le fils de Rafsanjani, membre d'El Rissali, chef des étudiants compatriotes, un responsable de l'ambassade iranienne, un membre belge du groupe terroriste communiste,
le CCC, venu solliciter du réseau une aide logistique. Autant de fréquentations qui montrent bien la part de responsabilité de l'État iranien dans le terrorisme. Le détail de ma mission ne m'avait pas encore été précisé. Avant que nous ne nous quittions, Abou Ahmed, mon supérieur hiérarchique, m'en fit part et y ajouta ses recommandations. À présent, tu vas rejoindre les membres de ta famille. Sois prudent. En dehors de ta sœur et de son époux, nul ne doit savoir que tu reviens d'Iran. Tu peux dire que tu arrives de Syrie où tu as étudié dans une école religieuse. Commence à faire ton rapport comme je te l'ai demandé et contacte-moi dans une semaine. Je débarquai à Paris dans un état indescriptible d'exaltation rentrée. Enfin, je retrouvais cette ville que j'aimais tant. Mes souvenirs de promenade me revenaient tour à tour, mais aussi avec moins de plaisir, ceux des longues journées passées au centre culturel iranien, où j'avais sans le savoir signé ma perte. Je me dirigeais vers l'avenue de Wagram, où j'entrais dans un immeuble cossu. Je grimpais les 7 étages à vive allure, longeais le couloir étroit des chambres de bonne et frappais à la porte de l'une d'elles, le pouls battant fort. Ce fut mon frère aîné qui m'ouvrit. « Maman, maman, Karim est de retour !» Après une séparation aussi douloureuse, les mots étaient incapables de sortir de nos bouches, mais nous échangeâmes des regards mélancoliques et intenses pendant plusieurs minutes. Quel bonheur de nous étreindre encore et encore. Femme de cœur et pleine de tact, ma mère ne m'interrogea pas sur mon passé. Cela dit, elle n'était pas dupe et se doutait bien que je lui mentirais. La vie ne l'ayant pas ménagée, elle préférait ne rien savoir, priant simplement pour que Dieu vienne en aide à ses enfants, et surtout à moi, qui était d'après elle le plus fragile. En revanche, mon grand frère, curieux de nature, me questionna sans relâche, mais il finit par y renoncer tant je noyais le poisson avec efficacité. Quelques jours après mon retour, je m'installai dans la chambre de bonne à côté de celle de ma mère, m'achetai une machine à écrire, et le soir, régulièrement, je me mis à taper sur le clavier tout ce que j'avais vu et entendu dans la journée. J'écris ce qui me passe par la tête, prétendais-je. En fait, je commençais mon travail d'espionnage. À la fin de la semaine, je remis mon premier rapport à Abou Ahmed, qui en envoya une copie au Centre culturel de Bruxelles, lequel se chargea ensuite de l'expédier à Téhéran. Durant plusieurs mois, je passais la capitale au crible, relevant un grand nombre d'adresses susceptibles d'intéresser le réseau. Mosquées, centres culturels, ambassades, librairies, lycées des communautés musulmanes. Dans le même temps, je tâchais de noter les habitudes des gens qui occupèrent ces endroits. Puis, j'inspectais les quartiers juifs et arabes, la situation de leur commerce. J'allais jusqu'à fouiller dans le passé de certaines personnalités. Tout élément pouvant permettre de déstabiliser l'ordre public était minutieusement noté. Je dressais une fiche par quartier. Quand un individu risquait d'être une menace pour le réseau ou de servir de cible politique, je lui ouvrais un dossier spécial. Dans ce cas, j'enquêtais sur sa vie privée, faisais une analyse approfondie. Enfin, dans l'action, je ne doutais plus. J'accomplissais ma mission de cadre intégriste avec zèle. À part ça, je priais quand bon me semblait. Tantôt, j'écoutais des chants religieux, tantôt de la musique rock. Parfois, je buvais de l'alcool et fumais des cigarettes. Je portais des jeans, des baskets, un blouson en cuir. Un vrai branché. Je ne demandais d'argent à personne. Je prétendais avoir gagné ma vie lors de mes voyages et économisé pas mal. J'étais un mystère pour tout le monde. Cependant, n'ayant aucune nouvelle des suites à donner à ma mission tunisienne, je dus me trouver une couverture. Je décidai de m'inscrire à Paris dans un lycée fréquenté par des Libyens aisés, fils d'ambassadeurs et d'industriels. Pour ce faire, Abou Ahmed me procura de faux certificats d'études. Désormais, le matin fut consacré à la vie scolaire et l'après-midi à l'espionnage. Les dirigeants du réseau semblaient très satisfaits de mon travail. Il faut dire que j'étais particulièrement maniaque, n'hésitant pas à accompagner mes rapports de plans et de toutes sortes de détails apparemment insignifiants au premier abord. Par ailleurs, j'avais ordre de convertir les membres de ma famille à la doctrine chiite de façon détachée, par petites touches, en évitant de brusquer les esprits. Mon art de prédicateur était très affûté. Je les prenais à part pour créer une intimité, ou bien en groupe pour mieux faire éclater les contradictions de chacun. Quand j'avais réussi à semer le doute dans leur esprit et qu'ils ne savaient plus quoi répondre, je proposais une solution de remplacement. Avec eux, j'avais trouvé le point sensible. Les sunnites, disais-je, interdisent aux femmes de sortir de la maison. Sottise que cela. Pratique réactionnaire. Le schisme attache une grande importance à l'épanouissement de la femme dans la société. Elles peuvent exercer en politique. En fait, elles sont considérées comme les égales de l'homme. Mon rôle d'agent rissaliste comportait donc 3 volets. L'espionnage, le prêche souterrain
et la mise au point de la méthode El Taqiya, qui consistait à s'intégrer dans la société française, sans éveiller les soupçons. Al Taqiya. Je vais tâcher de résumer de mon mieux ce vaste et épineux sujet. Beaucoup pensent que la Taqiya se limite au domaine de la religion, quitte à l'attribuer uniquement au chiisme. D'autres l'attachent uniquement à la simulation. En fait, la Taqiya s'applique à tous les courants islamistes, que ce soit dans le domaine de la politique, de l'économie, du militaire et du religieux. La simulation n'est qu'une de ces formes. Il existe essentiellement deux formes de Taqiya, défensive, A, et tactique, B. A. La Taqiya défensive permet de se protéger d'une agression extérieure. On la pratique couramment sur le plan individuel afin de limiter l'emprise de l'entourage. Elle est exercée en cas de légitime défense par toute minorité qui veut préserver son droit à la différence. Cette forme de Taqiya s'applique aussi au niveau d'ordre sectaire comme le chiisme ou le soufisme afin de survivre. Inutile de s'attarder sur cette approche qui relève de la simulation classique et sans danger. B. La Taqiya tactique possède en revanche une forte connotation politique. Elle vise à s'approprier le pouvoir sur un pays, et tôt ou tard sur l'ensemble de l'humanité. Elle œuvre à l'extinction de la diversité et de la richesse humaine à travers des techniques sophistiquées qu'on peut répartir en 3 points principaux. Premièrement, les méthodes utilisées pour toucher un maximum d'adeptes dans la diversité d'une population. Deuxièmement, l'application d'une procédure par étape afin d'infiltrer progressivement les esprits et les soumettre en douceur à une emprise. Troisièmement, l'adaptation aux différentes situations qui se présentent en fonction de leur gravité et des moyens du moment. Le renouvellement de la Taqiya tactique apparaît avec Mohammed. Celui-ci voulait, avec la complicité de sa tribu, Bani Hachem, former une sorte d'opposition au pouvoir social, politique et religieux monopolisé à l'époque par la tribu concurrente de Bani Umayya. L'objectif était de récupérer l'emprise sur la région et d'unir les tribus arabes autour de la Mecque au nom d'un seul Dieu, Allah, et d'une seule religion, l'islam. Mohammed exploita l'absence de livres sacrés propres aux Arabes pour leur imposer une idéologie livresque despotique. Le caractère totalitaire de la nouvelle croyance contenait un germe de domination hyper efficace à l'échelle locale, et qui s'avère désastreux à l'échelle planétaire, mais sa mise en œuvre demandait de la subtilité. Mohammed paria sur Al Taqiya tactique pour accomplir sa volonté dominatrice. C'est grâce à la maîtrise de cet art qu'il réussit à introduire l'islam, et que celui-ci prolifère lentement mais sûrement de par le monde. Ce délire existe chez tous les islamistes, qu'ils soient chiites ou sunnites, avec cette nuance. Chez les chiites, seul Al-Bayt peut prendre les commandes sur l'ensemble des musulmans pour instaurer El-Khilafa, le califat, sur terre. Alors que chez les sunnites, ce droit de commande revient au chef religieux. Les visions diffèrent, mais l'objectif est le même. Je me contenterai de parler de la Taqiya chez les risalistes, afin de cerner son mode de fonctionnement et d'en tirer les solutions adéquates pour la discerner et la contrecarrer. Avant d'évoquer Al Taqiya tactique, j'aimerais dire un mot sur ma légitimité à en parler en tant qu'ex-intégriste ayant appartenu à un réseau international islamiste. C'est cette expérience qui m'a permis de discerner la logique de la Taqiya et de saisir la menace que cette pratique représente à l'échelle de l'humanité. À ceux qui seraient tentés de penser que, vu mon jeune âge de l'époque, une expérience de 4 ans est insuffisante pour rassembler autant d'informations sur le danger islamiste, je répondrai qu'on peut obtenir une maîtrise ou même un doctorat en 4 années. Un étudiant qui se penche pendant 4 ans sur un sujet de thèse avec le concours d'un enseignement ciblé, la lecture de centaines de livres triés sur le volet, le visionnement de centaines de cassettes, finit par approfondir la question, de surcroît s'il a ensuite l'occasion de mettre ses connaissances en application, comme je l'ai fait lors des missions effectuées pour le compte du réseau en Occident, et surtout en Tunisie. Avec 20 ans de recul et d'analyse du fonctionnement de la pieuvre islamiste, je mesure avec angoisse à la lumière de l'actualité internationale que ce que j'ai appris s'applique à tous les mouvements islamistes existants. Mon expérience se limite en fin de compte à l'approche d'un système tentaculaire parmi d'autres. Chacun d'eux se présente comme le représentant légitime de la khilafa, la volonté de Dieu de répandre l'islam sur terre. Leur seule différence réside dans le courant de pensée à travers lequel chaque réseau prétend concrétiser cet objectif. Je ne demande pas qu'on me croie sur parole, mais qu'on réfléchisse à ce que je dénonce et qu'on prenne conscience de l'ampleur de la menace, indépendamment de la forme que présente mon témoignage. J'attire l'attention sur les centaines de jeunes qui ont acquis la même formation que moi. Si j'ai réussi moi-même à m'en sortir, beaucoup d'entre eux, devenus adultes,
continue d'œuvrer avec acharnement par le monde à la concrétisation de ce plan inhumain. Et je ne parle que du réseau que j'ai connu de près, sans compter tous ceux que j'ignore. Car, sciemment ou non, tout islamiste se nourrit de cette idée de domination planétaire de l'islam. Plus le temps passe, plus le danger s'amplifie et devient difficile à combattre. Tout doit être mis en œuvre pour empêcher le mal de s'étendre davantage et l'éradiquer. Que ce soit au sein des gouvernements, des associations, des élites intellectuelles, des médias, des milieux d'affaires ou artistiques, nous devons tous lutter contre ce fanatisme qui assassine la liberté de penser au nom d'un certain Allah. Et l'imam Jafar al-Sadiq, le 6e imam infaillible chiite, disait ceci. Al-Taqiyya tel que je l'entends est notre vraie religion et celle de nos parents. Celui qui ne l'exerce pas doit être considéré comme un non-pratiquant de l'islam authentique. J'ai cru au départ que le cours dénommé Al-Taqiyya consistait en un apprentissage intensif des techniques de simulation, comme dans n'importe quelle formation classique au service secret. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que ça allait bien au-delà d'une simple pratique de circonstances de la simulation. Il s'agissait en fait d'une croyance à part entière, une foi inébranlable en une tactique infaillible qui aboutira tôt ou tard à la finalité recherchée. Al-Taqiyya est plus qu'une attitude, c'est un comportement sectaire qui devient une seconde nature. C'est une religion en soi et une pratique à tous les niveaux, soutenue par une foi inébranlable. À El-Risali, elle est plus importante que les 5 piliers de l'islam et passe avant tout pour que ses membres demeurent constamment insaisissables. Approche politique plutôt que religieuse. Elle n'est d'ailleurs assimilée que par ceux qui ont l'occasion de l'exercer avec assiduité. Véritable réseau sanguin de cette pieuvre internationale. Elle irrigue jusqu'aux membres les plus obscurs qui travaillent dans l'ombre à tirer les ficelles. L'emblème de ce réseau est la citation de l'imam Ali. Soyez parmi eux sans en faire partie, afin de ne pas être montré du doigt et liquidé à la première occasion. L'origine d'Al-Taqiyya telle que l'enseigne le réseau remonte à la création de l'homme. Ce serait le premier savoir inculqué à Adam après sa création afin de démasquer Satan, expert dans cette technique, en le distinguant des anges parmi lesquels il se cachait. Dieu était conscient de ses viles intentions, mais l'extrême habileté de Satan dans l'exercice de la taqiyya l'empêchait de s'en prendre à lui faute de flagrant délit. C'est pourquoi il créa Adam et lui apprit cette technique afin de révéler la fausseté de la soumission de Satan, de le dissocier des autres anges et de justifier son renvoi du paradis céleste. Cette version découle du verset coranique suivant, chapitre 2, verset 30. « Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir un calife sur la terre, ils dirent, vas-tu établir quelqu'un qui fera le mal et qui répandra le sang, tandis que nous célébrons tes louanges en te glorifiant et que nous proclamons ta sainteté. Il dit, en vérité je sais ce que vous ne savez pas. Le réseau prétend que celui qui s'exprime au nom des anges, nommé Iblis dans la tradition musulmane, n'est autre que Satan, qui se positionne au plus haut de la pyramide en raison de son apparente soumission exemplaire à la volonté divine. C'est grâce à son extrême maîtrise d'Al-Taqiyya qu'il a réussi à occuper un rang aussi prestigieux. Les anges le soutiennent dans son opposition à la volonté divine par ignorance de ses véritables intentions. Il veut être le seul représentant de Dieu sur terre, et l'homme risque de lui voler la vedette. C'est pourquoi Dieu leur répond, « Je sais ce que vous ne savez pas. » La décision divine de créer Adam a pour objectif de démasquer Satan pour l'éloigner et le remplacer par l'homme. Pour que ce dernier puisse déjouer les tours de Satan, Dieu lui enseigne en premier le maniement de la taqiyya. Si Adam mange le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est avec l'accord de Dieu, car il ne pourrait pas enfreindre un ordre divin comme l'a fait Satan. Il brave l'interdiction de toucher à l'arbre avec la permission divine pour paraître avoir péché et révéler ainsi aux anges la mauvaise foi de Satan et ses manigances pour l'éloigner du droit chemin. Il faut croire qu'Adam a bien retenu la leçon puisqu'il a transmis ce savoir à sa descendance à travers les générations jusqu'à nos jours. Selon le réseau, seuls les descendants directs de Mohammed et les enfants d'Israël connaissent cette vérité. Les Juifs l'exercent au service de Satan, tandis que les musulmans la mettent au service de Dieu. Dans cette complicité secrète avec Dieu pour embrouiller les pistes, Adam se sert d'Ève, symbole de faiblesse et d'ignorance, afin de renforcer son image de pécheur tenté par le diable. C'est pourquoi la première règle d'Al-Taqiyya est d'utiliser la faiblesse et l'ignorance de l'autre. Ici, l'autre renvoie à El-Ahama, la masse populaire simpliste. Il faut se fondre dans la foule pour passer inaperçu. Cette masse n'a pas le choix, soit elle est soumise aux imams, soit elle est exploitée par l'ennemi. D'entrée de jeu, cela illustre le mode de fonctionnement islamiste.
où l'être humain n'a aucune importance par rapport à l'objectif visé. Un autre exemple d'application de la taqiyya selon le réseau est l'histoire de Joseph, où Jacob manœuvre avec la complicité de son fils aîné et de Joseph pour faire entrer son peuple en Égypte. En tant que prophète, Jacob est un juste parmi les justes, son apparent favoritisme pour Joseph relève donc de la taqiyya. Il le favorise volontairement pour rendre ses autres fils jaloux. Lorsque ceux-ci se mettent à comploter pour assassiner Joseph, l'aîné propose de le jeter dans un puits vide, sachant qu'il sera récupéré par les caravaniers. On connaît la suite. L'histoire de la sortie d'Égypte est à l'avenant. Le pharaon ayant refusé de rendre sa liberté au peuple juif, son épouse, qui est d'origine juive, et a réussi à s'infiltrer au sommet du pouvoir, s'arrange avec sa sœur, la mère de Moïse, pour adopter l'enfant et l'élever comme un futur dirigeant. Une fois ce dernier devenu adulte, des indicateurs qui travaillent pour le compte des Juifs préviennent le pharaon du danger que représente ce peuple, devenu trop nombreux et trop riche. Cela incite le pharaon dans un premier temps à brimer les Juifs, et dans un deuxième temps à accéder à la demande de Moïse de les laisser quitter l'Égypte, chose qu'il avait refusée auparavant. C'est donc grâce à la taqiyya que Moïse est épargné et élevé au palais, en attendant que le peuple juif, enrichi mais recru de brimades, se décide à quitter l'Égypte pour rejoindre la terre promise. Ces épisodes bibliques sont étudiés à l'école El-Kaïm comme un exemple à suivre et une leçon de l'utilisation d'al-taqiyya par les Juifs sur ordre divin à l'époque, mais qui se poursuit de nos jours au service de Satan afin de satisfaire des ambitions personnelles. Selon nos enseignants, ce même scénario est repris par les sionistes pour créer l'État d'Israël. Après l'exode des Juifs en Europe où ils se sont enrichis et multipliés, Hitler est mis en garde contre le danger qu'ils représentent pour qu'ils déclenchent leur massacre, ce qui incite les survivants à refluer vers l'État d'Israël. Selon le réseau, sans la provocation volontaire de la Shoah, les Juifs n'auraient jamais accepté de quitter l'Europe. Suivant les traces de ses ancêtres, Mohammed utilisa la taqiyya pour accomplir la mission qu'il avait entreprise. La révélation progressive du Coran démontre son utilisation à travers le principe d'el-nask ou el-mansouk, qui consiste à abroger un verset pour un autre censé gommer l'effet du premier. L'abrogation se base sur la taqiyya, afin de tromper l'ennemi et l'induire en erreur. Mohammed ne fut pas soutenu par hasard par les Médinois lors de son exode. Plusieurs branches de ses adeptes y attendaient avec patience le feu vert sous le masque de la taqiyya. De même, le message de tolérance du début de sa prophétie était tactique. Il ne dura que le temps de se renforcer avant de pouvoir changer de discours. Plus tard, après sa mort, le recours à la taqiyya fut repris par son cousin Ali, qui accepte momentanément le califat d'Abou Bakr, l'un des disciples de Mohammed, afin de se protéger. En fait, il faut relire toute l'histoire de l'islam à la lumière de la taqiyya pour en saisir vraiment la tournure et les intentions. La pratique d'al-taqiyya aujourd'hui, il est rapporté de l'imam Jafar al-Sadiq qu'il a dit « La dissimulation, al-taqiyya, est ma religion et la religion de mes ancêtres. » Il a également dit « Celui qui n'a pas de dissimulation, al-taqiyya, n'a pas de religion. » Ceci est un exemple de maniement de la taqiyya. Beaucoup interprètent cet hadith comme un appel à envisager de façon positive la diversité des religions, mais si c'est peut-être vrai entre musulmans, ce n'est nullement le cas envers les non-musulmans, c'est-à-dire à l'époque les adeptes de la religion de Rome qui devaient absolument tomber sous la coupe de l'islam. La véritable question est de savoir ce que les différentes tendances islamistes, de la plus barbare à la plus modérée, entendent aujourd'hui par Rome. Al-Taqiyya réapparaît dans l'islamisme moderne à la chute de l'Empire ottoman turc, avec Jamal el-Din el-Afghani, le père de l'islamisme politique auquel se réfère tout islamiste, qu'il soit chiite ou sunnite. Devant la faiblesse du monde musulman et l'apparition de l'Occident comme la nouvelle force internationale, l'internationale islamiste accuse alors le coup, mais elle ne perd pas de vue son objectif, qui est l'application de la volonté divine sur terre. Les islamistes estiment alors que c'est le sommeil des musulmans qui a permis aux juifs d'envahir l'Occident pour le monter contre eux et détruire le monde arabo-musulman, faisant prévaloir la voix de Satan sur celle d'Allah. Selon leur mode de raisonnement, les musulmans sont punis par Dieu pour s'être éloignés de leur objectif de base. C'est de leur faute si la volonté de Satan a pris le dessus. En effet, le musulman traditionnaliste moyen part du principe que rien n'existe ni ne peut exister en dehors de la volonté divine. C'est Dieu qui orchestre sa vie dans ses moindres détails, et il doit se soumettre à son ordre sans remettre en cause quoi que ce soit. C'est Dieu qui le guide sur le droit chemin de l'islam, afin de sauver son âme de tout égarement
et l'admettre dans son paradis céleste. Par conséquent, il ne reste aucune place pour le libre arbitre. La moindre catastrophe est interprétée comme un signe divin. Si elle se produit dans le camp de l'ennemi, c'est un signe de soutien pour les musulmans. Mais si elle s'abat sur eux, c'est un signe de colère divine et un rappel à l'ordre. Pour rattraper le temps perdu et revenir sur la scène internationale comme une force incontournable, tous les moyens sont bons. C'est une simple question de tactique, de taqiya. C'est le début des mouvements islamistes à connotation politique assumée afin de récupérer les rênes du pouvoir. Le monde arabe est visé en premier lieu. Ce sera ensuite le monde musulman en général, pour finir par l'ensemble de la planète. Voici quelques exemples d'applications modernes de taqiya. Cela montre combien il est difficile de collecter des preuves en ce sens. De notre côté, si l'on continue d'attendre des preuves, on en aura à ne savoir qu'en faire le jour où la parole ne sera plus accordée qu'aux soi-disant représentants d'Allah. Mais ce sera trop tard. L'islamisme modéré. Certains oulémas, savants, chiites, paraissent tout ce qu'il y a de plus modéré, comme l'ayatollah el-Sistani. Ces adeptes sont acceptés dans le monde entier comme les représentants d'un islam tolérant. À ce titre, toutes les portes leur sont ouvertes en Asie, en Occident et en Afrique, afin de créer des associations et recruter en toute liberté. On oublie cependant que ces adeptes sont des muglidins, des suiveurs, qui se contentent d'avancer sur la voie que leur indique leur chef spirituel, lequel dispose d'une autorité sans faille sur eux. Autrement dit, tant que le maître appelle à la paix, ils sont pacifistes, mais s'ils changent de ton et les appellent à la violence, ils obéiront sans la moindre hésitation. S'ils leur demandent de faire don de leur vie à Dieu, ils se changeront en une armée de kamikazes incontrôlables et dévastateurs. De plus, dans le schisme qui dispose d'un clergé et d'une hiérarchie à l'identique des églises chrétiennes, la disparition d'un ayatollah entraîne l'apparition de son successeur. Il suffit qu'un maître pacifiste décède et soit remplacé par un fanatique pour renverser les données et se trouver dans une situation catastrophique. En quoi consiste l'approche d'Ayatollah el-Sistani? En dehors du fait qu'il n'appelle pas pour l'instant à la guerre contre l'Occident, sa position peut se comparer à celle des Juifs orthodoxes qui refusent de reconnaître l'État d'Israël, tant que le Messie n'est pas arrivé. Parmi les chiites, une bonne fraction considère qu'il ne faut pas bouger tant que le Mehdi n'est pas revenu répandre la parole divine sur l'ensemble de la planète. Je laisse imaginer ce qu'il adviendra le jour où un ayatollah lancera une fatwa annonçant le retour du Mehdi et exigera que l'ensemble des musulmans de par le monde suivent ses instructions. Cette bombe à retardement peut nous exploser à la figure à tout moment. Citons également les mouvements islamistes sunnites, tels les frères musulmans en Égypte ou ceux de Jordanie, du Koweït ou d'Afrique du Nord, qui avancent au nom de la démocratie pour atteindre le pouvoir mais qui, une fois celui-ci obtenu, le transforment en une dictature théocratique à vie et sur plusieurs générations. L'islamisme d'État. Les pays dits islamiques comme l'Arabie saoudite, l'Iran ou le Soudan, ou pro-islamiques comme la Syrie ou le Liban, se disent respectueux des lois internationales tout en représentant un soutien pour les islamistes à l'échelle planétaire. En tête de liste figure l'Arabie saoudite et d'une manière générale les pays du Golfe. Ils encouragent en sous-main l'action des islamistes de 3 façons. Premièrement, ces États ne font aucun effort pour aider leurs populations respectives à se libérer de l'emprise religieuse traditionnaliste orthodoxe. Au contraire, ils font en sorte qu'elles baignent dans l'ignorance. La propagande politique et médiatique présente les pays arabo-musulmans et l'Oumma islamia comme étant des victimes du complot judéo-chrétien qui cherche à les dominer. Il suffit de suivre quelques émissions sur les chaînes satellites arabes pour se rendre compte des sentiments négatifs que cette interprétation de la situation actuelle peut provoquer chez le citoyen moyen. Cela maintient la masse populaire de cette partie du globe en état d'alerte, compte tenu des événements récents en Palestine et en Irak. Le juif et l'Occident sont présentés comme des boucs émissaires à travers les rues, dans les mosquées et même sur Internet. Le résultat est sans surprise. On note un retour aux religieux sans précédent, plus pour s'opposer aux ennemis des musulmans que par intime conviction. Les islamistes n'ont jamais autant recruté et trouvé autant de soutien dans les classes moyennes. Deuxièmement, les territoires arabo-musulmans servent de plateforme aux différents trafics logistiques et financiers des mouvements intégristes et terroristes. On n'est peut-être pas en présence d'un financement au niveau de l'État, mais celui-ci ferme souvent les yeux sur les réseaux de financement qui ont cours dans le pays. Une complicité s'est incontestablement instaurée entre certains gouvernements arabes et les islamistes. Ces derniers peuvent s'activer en toute quiétude,
à condition de ne pas intenter au pouvoir en place. Je pense en particulier à la Syrie, qui sert d'escale pour passer en Iran ou au Liban en toute sécurité. Troisièmement, les intégristes terroristes sont tolérés. L'essentiel est le fondement de leurs croyances. Peu importe que leur mode de fonctionnement soit inacceptable, qu'ils induisent un état de guerre de religion implicite contre l'alliance judéo-chrétienne, et qu'ils s'arrogent le droit de semer la tyrannie religieuse chez les leurs et la terreur chez les autres. En d'autres termes, ces différents protagonistes œuvrent à faire de l'islam une force redoutable contre le camp judéo-chrétien. Là encore, une minorité qualitative instrumentalise une majorité quantitative. L'internationale islamiste. À travers les attentats perpétrés dans le monde, ce n'est pas le nombre des victimes qui compte, mais les répercussions à moyen et long terme. Mohamed le proclame. L'islam est devenu puissant grâce à sa forte capacité à terroriser l'ennemi. En effet, l'objectif premier des attentats est de semer la terreur dans le camp de l'adversaire afin de créer une névrose et de le déstabiliser avec un minimum d'effort. Les frappes sont espacées et ne répondent pas à une logique particulière, afin de demeurer insaisissables. Le but des attentats n'est autre qu'un rappel à l'ordre, afin de faire comprendre aux ennemis de Dieu que le djihad est toujours présent sur la scène internationale. L'internationale islamiste terroriste vise le maximum pour avoir le minimum. Elle adopte deux stratégies parallèles en Orient et en Occident. En pratiquant le terrorisme en Occident, les islamistes soulèvent les populations contre leur gouvernement en raison du manque de sécurité et de politique de proximité. Le résultat immédiat est l'image négative et affaiblie qu'affichent alors les États, même puissants, qui perdent de jour en jour de leur crédibilité aux yeux de leurs citoyens. Cette politique de terreur permet aux courants dits modérés d'être mieux acceptés au sein des sociétés d'accueil. Je ne connais pas de pire cas que la France, qui légitime l'action des islamistes en créant un islam de France sous le patronage de l'État, afin de représenter la communauté arabo-musulmane, qui ne se reconnaît ni de près ni de loin dans ce CFCM. C'est, si j'ose dire, grâce aux attentats que la France a commencé à s'intéresser à cette communauté, afin de mieux l'encadrer à travers la tentative de créer un islam de France. Du côté des pays arabo-musulmans touchés par la barbarie, le terrorisme intégriste vise l'économie et tout particulièrement le tourisme, ainsi que les investissements étrangers en raison du climat d'insécurité qu'il instaure. On assiste là aussi au niveau des gouvernements à un retour aux pratiques de l'islam afin de barrer le chemin aux extrémistes, ce qui ne fait que répondre indirectement à leurs exigences. C'est une façon de leur répondre, nous gardons le pouvoir, mais ce que vous voulez faire, nous allons l'accomplir à votre place. Ainsi, au lieu d'aider les populations à se libérer de l'emprise religieuse, les États en place les y maintiennent davantage pourvu que le pouvoir ne leur échappe pas. Au lieu d'aller au-devant de la modernité, en marquant davantage la séparation de la religion et de l'État, ils multiplient les discours au nom de Dieu et les représentations officielles lors des fêtes religieuses, et ils confortent la masse dans son ignorance. La désinformation circule à tous les niveaux afin d'obtenir l'impossible. Ainsi, ce ne sont pas forcément les véritables instigateurs des attentats qui les revendiquent. C'est une façon d'embrouiller les pistes et de faire perdre davantage pied à l'ennemi, en Orient comme en Occident. L'international suscite au besoin l'aide de forces étrangères. L'exemple le plus flagrant est l'attaque de l'Irak par les Américains. Tout le monde le sait. Les islamistes avaient là pour ennemi juré Saddam Hussein, qui connaissait toutes leurs manigances et qui représentait une entrave de taille pour leur accès au pouvoir en Irak. Seuls, ils n'auraient jamais réussi à provoquer la chute de ce dictateur. L'attentat du 11 septembre fut l'occasion idéale d'impliquer les Irakiens et de provoquer une guerre dans le but de destituer Saddam Hussein avec l'aide des Américains qui ne cessent de pécher par ignorance. La chute de Saddam a représenté un gain de temps et une victoire sans précédent pour les islamistes. Une contre-offensive de l'intérieur. Il ne faut donc pas sous-estimer les capacités de l'islam orthodoxe, dont il suffit de remonter l'histoire pour constater ce qu'il a pu réaliser en peu de temps grâce à la taqiyya. On le voit, il tire profit indirectement de l'islamisme modéré et étatique, et toutes ces branches du même arbre œuvrent consciemment ou non à la domination planétaire. Quelles solutions avons-nous pour déjouer ces plans? Une fois qu'on a pris conscience que l'objectif ultime de l'islamisme est de dominer l'humanité au nom d'une unique idéologie de masse, plusieurs alternatives subsistent. Tout d'abord, on est en plein dans la science-fiction. Cet objectif démesuré ne peut pas être atteint de manière durable. Les pouvoirs les plus colossaux finissent tous par s'effriter, le besoin d'autonomie et de diversité étant chevillé à l'âme des peuples.
En revanche, il peut développer des nuisances considérables. Le contre-objectif doit donc viser à limiter ces nuisances. Mohammed, qui connaissait les points faibles de sa religion, disait lui-même « Je ne crains pas pour vous l'ennemi extérieur, mais je redoute fort celui qui vient de l'intérieur. » Ce hadith dévoile le biais par lequel l'islamisme peut être attaqué. Le fait de matraquer les pays arabo-musulmans de l'extérieur ne fait que le renforcer. Par conséquent, le changement doit provenir de l'intérieur. Étant donné que l'islamisme se base sur 5 grands réseaux, militaire, culturel, politique, social et économique, il faut se mobiliser dans ces 5 domaines afin de bloquer ces réseaux tôt ou tard. Le combat portera ses fruits à condition qu'un maximum de personnes physiques, morales et étatiques y participent, chacune selon ses moyens. On peut d'ores et déjà proposer plusieurs idées forces qui semblent de bon sens parmi d'autres pour esquisser un programme d'action. Premièrement, domaine militaire. Éliminer d'abord les ingrédients extérieurs qui alimentent les haines au sein des pays arabo-musulmans. Concernant le conflit israélo-palestinien, créer rapidement un État palestinien à côté de l'État israélien. Il faut retirer aux islamistes cet argument de taille qui leur sert à soulever les masses populaires et à gagner les sympathies. Se limiter dans un premier temps aux frontières reconnues en 1967, le statut de Jérusalem devant être réétudié et réglé à moyen terme. Stopper l'ingérence des Américains, dont l'égoïsme et l'incompréhension du monde arabe et musulman semblent ne pas connaître de limites. Ne pensant qu'à leur intérêt immédiat, ils continuent de soutenir le régime wahhabite en Arabie Saoudite après y avoir suscité le mouvement Al-Qaïda, qui s'est retourné contre eux avant de contaminer la planète. Ils ouvrent maintenant un nouveau goulag en Irak, toujours au nom du combat contre l'axe du mal. Après l'Iran, on assistera à la création d'un nouvel Afghanistan, et quelques années après, on verra surgir des terroristes islamistes irakiens partout dans le monde, comme on l'a vu avec les terroristes arabes afghans. Le mal est fait, maintenant il faut limiter les dégâts. Pour cela, il faut que les Américains et leurs alliés se retirent d'Irak et laissent le pays se reconstruire de l'intérieur sous le contrôle de l'ONU, renforcer la collaboration internationale en matière de lutte contre le terrorisme, placer sous la direction de l'ONU une cellule internationale de lutte contre le terrorisme composée de spécialistes et la doter de moyens illimités afin de sauvegarder la planète de cette menace qui nous concerne tous. Cette cellule comportera 2 structures. L'une de collecte d'informations pour le compte d'un service secret indépendant, l'objectif étant d'infiltrer, observer et contrôler les différentes mouvances et leurs modes de mobilisation afin de créer de nouveaux réseaux. L'autre d'intervention rapide sous le contrôle de l'ONU, prête à intervenir pour neutraliser les terroristes partout dans le monde, avec la collaboration des services d'intervention locaux. Deuxièmement, domaine politique. Ce sont les esprits libres issus du monde arabo-musulman qui possèdent les moyens d'éradiquer le mal à long terme. Nous sommes assoiffés de liberté d'expression, mais le besoin le plus urgent n'est pas l'instauration de la démocratie, dont nous sommes hélas encore loin. Aujourd'hui, cela mènerait à court terme à des dictatures islamistes dont nous aurions encore plus de mal à sortir. Le diktat islamiste risque d'assommer encore davantage les masses pour s'assurer le pouvoir. Pour éviter de tomber dans ce genre d'excès, plusieurs mesures sont nécessaires. Interdire la création de tout mouvement politique à connotation religieuse. Même ceux qui se présentent sous le visage le plus modéré ne doivent pas être autorisés de se présenter aux élections libres. Seuls les partis laïques respectueux du droit à la différence seront admis à représenter une nation de constitution laïque qui s'exprime au nom de son peuple et de ses besoins, et non au nom d'une religion et de ses dictats. Fermer les organes de presse écrite ou audiovisuelle de propagande islamiste et pro-islamiste et promulguer des lois pour empêcher les campagnes d'endoctrinement d'atteindre des populations incapables de faire la part des choses. Cesser de ménager les sensibilités religieuses au détriment de la liberté d'expression et de conscience. Chaque fois qu'un athée élève la voix, la sentence d'apostasie tombe, suivie de condamnation à mort, sans que personne ose s'y opposer. Les faits et gestes des esprits libres de cette partie du globe doivent être protégés de toute censure abusive. Les ex-musulmans doivent pouvoir s'exprimer en sécurité comme les religieux, sans être traités d'islamophobes, de traîtres ou de mécréants parce qu'ils osent penser par eux-mêmes sans se référer à une divinité. Supprimer les lois qui se mêlent de la vie privée des citoyens. La liberté de mœurs incite les gens à adopter un comportement responsable au lieu de vivre sous tutelle comme d'éternels mineurs dépourvus de jugement. Prendre garde aux pays islamistes et pro-islamistes qui affichent l'ouverture et la tolérance sans en penser pas un traître mot.
Faire pression sur ce genre de régime afin de les inciter à respecter et à prendre en compte toutes les composantes de leur société. Les isoler si besoin. Marginaliser les chefs et responsables religieux qui appellent au prosélytisme pour spolier de leur identité les simples d'esprit. Le racolage qu'on interdit aux sectes dans les lieux publics doit être proscrit au même titre aux adeptes des religions. Troisièmement, domaine culturel. L'élite doit œuvrer à une révolution culturelle qui prenne en compte le droit sacré des peuples à l'autodétermination face à l'esclavagisme intellectuel et religieux qui les maintient sous tutelle. Pour y parvenir, plusieurs points doivent être concrétisés. Monter des campagnes de lutte contre l'obscurantisme qui seront diffusées dans tous les médias à l'unanimité afin de sensibiliser l'opinion à la menace que représente ce fléau encore bien présent au XXIe siècle. Donner la parole dans les médias aux laïcs, aux libres penseurs, aux athées, qu'ils soient scientifiques, historiens, écrivains, artistes, à toute personne ouverte et tolérante pour que l'opinion publique prenne conscience de la lamentable étroitesse d'esprit où elle a été maintenue jusque-là. Réviser les programmes éducatifs nationaux afin de les conformer aux exigences de notre époque. Permettre et encourager l'impression d'ouvrages débattant des fondements de l'islam, que ce soit en arabe ou dans d'autres langues. Financer la création de chaînes de télévision et de radio ainsi que d'organes de presse laïques afin de sortir les populations de leur léthargie ancestrale et les extirper de l'emprise islamiste. Quatrièmement, domaine social. Il est bon de différencier un terroriste d'un islamiste. Le premier est un criminel contre l'humanité. Qu'il soit actif ou pas, il doit être frappé sans hésitation partout où il se trouve. Quant au second, on lui rendra service en le mettant sous surveillance afin qu'il n'aille pas grossir le nombre des premiers. Il est important aussi de distinguer un musulman d'un islamiste, au risque de tomber dans un amalgame qui nourrit la montée de l'intégrisme religieux. Le fait d'appréhender systématiquement toute femme qui porte le voile, et tout homme qui laisse pousser sa barbe, alimente le rejet et l'incompréhension. Tout signe religieux ostentatoire est à proscrire dans les écoles et les administrations, mais dans l'espace public, chacun doit être libre de sa tenue du moment qu'elle est décente. En Occident, on se fait arrêter dans la rue parce qu'on a la barbe et le profil de l'emploi. Si je demeure moi-même compréhensif dans ce genre de situation, d'autres ont du mal à avaler la pilule et deviennent des proies, toutes trouvées pour les islamistes recruteurs. Il faut sensibiliser les forces de l'ordre à ce danger, afin qu'elles collaborent dans la mesure du possible. Le combat vise une idéologie archaïque, non des personnes physiques. Il ne s'agit pas de remplacer un terrorisme intellectuel par un autre, mais de défendre le droit à la différence et à la liberté de conscience dans tous les sens du terme. La majorité restée jusqu'à présent silencieuse doit pouvoir se solidariser à l'intérieur comme à l'extérieur des pays arabo-musulmans pour affronter la minorité terroriste fasciste qui ne reconnaît qu'elle-même. Au lieu de médiatiser les horreurs commises par les islamistes, ceux qui leur fait de la publicité, il faut plébisciter ceux qui appellent à la paix entre les peuples loin de l'emprise religieuse. Tendre la main à ceux qui se sont laissés prendre dans les filets des islamistes, les encourager à déserter le camp ennemi, à le dénoncer et à réparer en partie l'égarement dû à leur jeune âge et à l'ignorance des conséquences néfastes de leur engagement pour l'humanité. Les inciter à témoigner pour contourner le mal, au lieu de refuser leur réhabilitation et de leur coller une étiquette honteuse pour l'éternité. Protéger les enfants des dictats parentaux pour qu'ils puissent chercher leur voie librement. La religion paternelle doit cesser d'être imposée. Chacun doit pouvoir choisir la religion qui lui convient, en changer ou n'en pas avoir sans mettre sa réputation ou sa vie en danger, les filles comme les garçons. Encourager la création d'associations non gouvernementales afin de combler les lacunes de l'État dans la défense des droits de l'homme et du citoyen. Cinquièmement, domaine économique. Dans ce domaine, l'urgence est, me semble-t-il, de limiter l'autofinancement de la faction extrémiste en créant des organismes de contrôle et de gestion des dons de bienfaisance. Les islamistes ne manquent pas de sources de financement entre le soutien financier des États arabo-musulmans, l'obligation religieuse de la zakat, l'aumône, du khoms, l'impôt religieux sur la fortune, et les dons d'une classe d'affaires richissime qui veut se laver de ses péchés. Ce système voit proliférer dans le monde les constructions de mosquées sous prétexte de promouvoir la culture et l'identité arabo-musulmane, alors que les militants pour la séparation entre la religion et l'État n'ont droit qu'à des encouragements prononcés du bout des lèvres. Il faut renverser la machine et doter ces derniers de moyens à la hauteur de leurs responsabilités. L'argent doit être redistribué aux nouvelles formations laïques nécessitant d'être encadrées et soutenues.
Il faut également créer un fonds monétaire international sous l'égide des Nations Unies, afin que les États participent au financement des projets qui participent à l'éradication de l'islamisme. Al-Taqiyya est à la fois une philosophie et une stratégie appliquée. Faire le tour de la question est difficile. C'est pourquoi je me limite à des exemples relativement simples, qu'ils soient occasionnels ou permanents. Je ne veux pas plonger le lecteur dans une paranoïa inutile, mais qu'il prenne simplement conscience de la situation. Je reconnais volontiers que l'Orient ne fonctionne pas comme l'Occident. Quand ce dernier réclame des preuves au nom du rationalisme, l'Orient s'en passe au nom de l'intuition. Et quand l'Occident taxe l'Orient d'illuminisme, ce dernier le traite de naïf, qui survole l'apparence des choses sans en discerner la complexité. L'un est trop éloigné et l'autre trop proche pour évaluer efficacement le danger islamiste et intégrer son mode de fonctionnement de façon à le contrer. Il faut savoir cependant que les islamistes ne dédaignent pas d'apprendre le mode de raisonnement occidental tout en gardant le leur, ce qui fait qu'ils sont en avance sur ce point. La sous-estimation est à sens unique, ce qui rend la situation critique. En effet, l'instruction ne réside pas forcément dans le nombre de diplômes. On note en Occident un manque crucial de connaissances des cultures voisines. Ce manque d'information constitue l'ingrédient idéal pour alimenter le fanatisme et l'obscurantisme dans les pays du tiers-monde, mais cela s'applique à l'Occident, y compris au sommet des États, auxquels il arrive d'attribuer le statut de réfugiés politiques à des islamistes notoires, sous prétexte qu'ils sont victimes des dictatures de leur pays d'origine. Que nous soyons nés musulmans ou non, nous voulons que nos enfants naissent libres et qu'ils vivent en paix. Alors, peu importe que l'attitude islamiste soit logique ou non, l'essentiel est d'admettre que des milliers y adhèrent, sans l'ombre d'un doute. Même s'il s'agit d'une pure fiction, il faut l'affronter concrètement. La lutte doit s'appliquer à tous les domaines cités. L'arme première est de lever l'ignorance et de sensibiliser la société à la menace que représente la montée de l'intégrisme islamiste. Pour y faire face, il faut la priver de ces deux atouts majeurs, l'inconscience de l'immense majorité et celle de l'ordre international qui ne prend en compte que l'aspect concret des choses. La solution est entre les mains des esprits libres. Tous les acteurs, individuels ou collectifs, doivent travailler simultanément et à l'échelle internationale à éradiquer cette engeance destructrice des droits des peuples et des individus. Sinon, nous faisons fatalement partie des ingrédients de cette montée de l'obscurantisme nourri de bêtises humaines. Approche de Salah Karkar à Tunis. Au début d'avril 1985, Abou Ahmed m'annonça mon prochain départ pour la Tunisie, car la révolution contre le gouvernement de Bourguiba allait être bientôt déclenchée. J'éprouvais quelques réticences à participer à cette opération, ayant retrouvé au contact de Paris certains de mes doutes d'antan. À vrai dire, je ne ressentais aucune haine à l'égard du président tunisien. Bien au contraire, je jugeais son bilan politique favorable, quand bien même je déplorais ses positions antidémocrates. Je n'en dis toutefois rien à mon ami. Une fois sur place, je verrai bien l'état de la situation. J'ai toujours été d'une extrême insouciance, et si j'en ai parfois souffert, cela m'a également sauvé en maintes occasions. Insouciant devant le danger, devant la gravité de mes actes, j'avançais sur le chemin de la vie tel un funambule qui aurait oublié qu'il marche sur un fil. De cette façon, je me trouvais la plupart du temps là où personne ne m'attendait, si bien que j'évitais de nombreux pièges sans le savoir moi-même. Abou Ahmed me donna ses directives. L'objectif prioritaire de ta mission est d'établir le contact entre le réseau et ton beau-frère. Fais bien attention, car il sera sans doute méfiant. Nous ne savons pas ce qu'il a exactement dans le ventre. À ton arrivée, tu attendras d'être contacté par le responsable de Tunis, et tu lui auras à lui remettre un certain nombre de documents. Nul ne doit être au courant de ton voyage. C'est très important. Ton séjour durera 10 jours. Voilà comment tu procéderas. D'abord, surveiller Salah Karkar et tâcher d'obtenir un maximum de renseignements sur ses activités. Lorsque tu lui parleras de ton expérience religieuse en Iran, tu analyseras attentivement ses réactions et tu noteras les questions qu'il te posera. Comporte-toi en fin tacticien. Ensuite, par l'intermédiaire de ta sœur, tu solliciteras un entretien privé avec lui. S'il refuse, n'insiste pas. Nous aviserons en conséquence. Dans le cas contraire, fixe le rendez-vous 3 jours avant ton retour sur Paris. Et pourquoi ? L'interrompis-je. Question de sécurité. Justement, j'allais y venir. Il est impératif que tu sois seul avec ton beau-frère. Allume la radio pour brouiller les éventuelles écoutes. N'oublie pas que le poste de la gendarmerie nationale se trouve à 2 pas de chez toi. Quand tout cela sera vérifié et que la confiance sera bien installée, tu lui poseras la question suivante.
Veux-tu rencontrer Mohamed Fawzi, le responsable du mouvement islamiste en Iran? Il est prêt à collaborer avec toi pour renverser Bourguiba et créer un État islamiste révolutionnaire. S'il accepte, tu nous préviens immédiatement. La veille de ton départ, un de nos agents te confiera un rapport sur les activités du réseau dans le pays et une liste des besoins nécessaires à la poursuite de la révolution. Tu diras à cet homme de sélectionner 10 chiites tunisiens et de les envoyer en Iran. On se salua avec gravité. Désormais, tout allait se précipiter. Cela n'empêcha pas Abou Ahmed de me jeter avant de partir un regard noir qui exprimait une certaine rancune. Il n'avait toujours pas digéré mon manque d'enthousiasme lors du serment. L'idée de retrouver mon pays me mettait dans un état d'excitation prononcée. Cette fois, je partais muni de mon vrai passeport. Pas besoin de tricher. Le 2 mai 1985, je m'envolais vers ma terre natale. À la sortie de l'avion, les parfums de Tunis me fouettèrent le sang. Heureux, légèrement hébété, je restai quelques instants à la cafétéria de l'aéroport pour regarder le spectacle de la foule. J'aime particulièrement ces lieux où se croisent chaque jour des milliers de voyageurs. Une demi-heure plus tard, je montai dans un taxi qui me conduisit chez moi. « C'est toi, mon fils » s'écria mon père en m'ouvrant la porte. « Mais pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ton arrivée ?»« Je voulais te faire une surprise, papa. »« Eh bien, tu as réussi. Viens que je t'embrasse. » Malgré le peu d'affection que je portais à mon père, je me laissais aller au plaisir des retrouvailles, sans pouvoir toutefois m'empêcher de conserver une certaine distance. C'était plus fort que moi, je ne pouvais pas oublier sa cruauté paternelle d'autrefois. Je fus frappé par l'état d'abandon où se trouvait la maison de l'Ariana. Tout comme mon père dont le visage était marqué, la villa avait pris un sérieux coup de vieux. Les haies poussaient de travers, les arbres avaient soif, une couche de mousse séchée recouvrait la dalle de la véranda. Des objets traînaient un peu partout, la peinture des murs s'écaillait. Le portail tombait en ruine. Visiblement, depuis le départ de ma mère, plus rien ne fonctionnait normalement. Tout cela m'attrista. J'étais heureux de retrouver la terre de mon enfance, mais celle-ci me renvoyait une image funeste. Quelle sorte de vie misérable ma famille avait-elle menée ces dernières années? Quand Samira m'aperçut, elle traversa le jardin à toutes jambes. Plus elle s'approchait, plus je m'émus des changements dont son corps témoignait. Il y avait dans sa tenue quelque chose de foncièrement négligé. Sa coiffure ne ressemblait à rien. Ses vêtements étaient mal rafistolés. Des cernes creusaient son visage, dont la peau paraissait déshydratée. Le poids des obligations religieuses qui nient l'expression du corps l'avait transformée en une pauvre femme. Quel gâchis! Maintenant mère de 3 enfants, soumise aux ignobles lois islamistes, elle continuait de sombrer dans un enfer cloisonné, fait de renoncements, de contrariétés, de remords inavoués. Derrière elle, son époux avançait d'un pas lent, en regardant en l'air. Il était toujours le même, la figure ronde, le front dégarni, petit, trapu, les jambes courtes, les cuisses massives, le ventre redondant et le regard noir. Noir de haine, noir de pouvoir. À première vue, il se portait à merveille. Son séjour en prison lui avait décidément réussi. Certaines graines résistent mieux que d'autres à l'usure du temps et à la privation. Salah Karkar tardait à venir, voulant sans doute montrer qu'il n'était pas homme à s'émouvoir facilement. Rivalité oblige, la guerre des nerfs avait repris dans ce décor aux allures de fin de règne. « Comme je suis heureuse », dit Samira. « Quelle joie de vous revoir », m'exclamai-je. « Assalamu alaikum Karim, fit Salah Karkar. Alors, tu dois en avoir, des choses à raconter. Il fallait que je marque mes distances. » Appliquant les leçons inculquées, je ne répondis pas tout de suite, comme si je me défiais de lui. « Eh bien, continua Salah Karkar, un peu déconcerté, tu as perdu ta langue. Laisse-moi profiter un peu de ma grande sœur, rétorquai-je. Allons nous mettre au frais, lança gaiement mon père. Dès le lendemain, je me confiai à ma sœur. Tu te souviens quand tu me berçais dans tes bras, lui dis-je. Oh oui, comme c'est loin. Maintenant, c'est à moi de te réconforter, Samira. De quelle façon? En te parlant de Dieu. Dieu? Ah, tu sais que je suis à rude école avec Salah. Ta religion a-t-elle fait de toi une personne heureuse? Le bonheur, il faut attendre de monter au ciel pour le connaître. J'ai appris beaucoup de choses en Iran, j'aimerais te les transmettre. Tu me prends pour une ignorante, s'énerva Samira. On n'a jamais fini d'apprendre, ma chère sœur. C'est une évidence. Connais-tu la doctrine chiite? Oui, j'en ai entendu parler, mais sans plus. Pour les chiites, la foi est une liberté. La liberté d'aimer Dieu non seulement en fonction des Écritures, mais aussi et surtout en écoutant la voix de son cœur. La nuance est de taille.
Un individu qui aurait oublié de se regarder avant de se tourner vers Dieu ne serait pas vraiment un croyant. C'est ça le schisme, dit-elle incrédule. Je pourrais t'en parler pendant des heures, et encore je ne ferai que défigurer la pensée chiite, car Dieu ne s'explique pas. Il est le tout, tous les chemins mènent à lui du moment que tu vis dans le respect des autres et de ta propre volonté. Tout ça me semble bien confus, Karim. Mais regarde-toi un peu. Tes yeux paraissent bien tristes pour une femme de ta qualité. Tes habits sombres sont le reflet d'une âme asséchée par une pratique religieuse beaucoup trop éloignée des réalités humaines. Samira baissa la tête. Au fond d'elle, mes mots devaient la faire chavirer. Mais la pression si forte de son mari l'empêchait d'exister telle qu'elle l'avait rêvé étant enfant. Avouer sa faillite lui aurait été insupportable, ça aurait été admettre d'un coup la folie de ces années de détresse affective. Un choc terrible. Qu'est-ce que tu as fait au juste en Iran? Raconte, s'enquit-elle pour masquer sa gêne. J'ai vu un peuple en marche vers un monde juste et meilleur. Figure-toi que là-bas, les femmes sont actives, elles travaillent côte à côte avec les hommes sur un pied d'égalité. Les gens sont heureux, tous les enfants vont à l'école. La solidarité joue à plein. Les pauvres sont moins pauvres, et les riches savent partager. Je lui parlais longuement de l'école LKM, de l'Iran, de mes compagnons de la Révolution, vantant les mérites de la doctrine chiite. Je ne croyais pas vraiment à tout ce que je disais, mais il me fallait l'impressionner, la provoquer, toucher son inconscient pour qu'elle change, et aussi pour qu'elle devienne mon allié. Non loin, Salah Karkar lisait le journal. Je haussais parfois un peu la voix pour qu'il entende certains propos susceptibles d'exciter sa curiosité. « Samira, veux-tu me rendre un service ?»« Avec plaisir, petit frère. Dis à ton mari que je voudrais lui parler en tête-à-tête. »« Très bien. Je vais vous arranger cela. » Grâce à l'intervention de ma sœur, le rendez-vous privé entre Salah Karkar et moi put avoir lieu 2 jours plus tard, le 5 mai 1985. Ce jour-là, la maison de l'Ariana était vide. Mon père se trouvait à Tunis, sans doute avec quelques compagnons de jeu. Nous nous installâmes donc dans la cuisine. Avant de m'asseoir, je pris soin d'allumer le poste de radio pour décourager d'éventuelles oreilles indiscrètes. « Que fais-tu? On ne s'entend plus, protesta Salah Karkar. Un peu de musique, ça nous détendra, rétorquai-je avec un sourire complice. Si tu y tiens, alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Finalement, on se connaît peu. Tant mieux, j'adore les découvertes. Alors comment la révolution avance-t-elle par ici? Salah Karkar fronça les sourcils. Ma sœur lui avait fait son rapport. En fait, il se méfiait du jeune loup du schisme iranien que j'étais à ses yeux. N'avais-je pas été corrompu par les puissances occidentales? Toute mon histoire en Iran ne servait-elle pas de prétexte pour l'approcher et le piéger? La révolution suit son chemin, repartit-il. C'est le peuple qui décidera le moment de sa consécration. Le peuple, tu sais bien qu'il n'est rien sans la puissance des chefs. Détrompe-toi, le peuple a une âme. Les chefs ne sont là que pour montrer la voie. Ensuite, ils doivent s'effacer. Ah oui, fis-je sur un ton entendu. C'est la théorie du marxisme appliquée à l'islamisme. Bien vu, Dieu et son peuple au pouvoir, la disparition de l'élite, l'abolition des classes. En quelque sorte, mais dis-moi, tu as une sacrée culture à présent. La lecture n'a jamais fait de mal à personne, rétorquai-je. Encore faut-il comprendre ce que disent les livres. Je me rapprochais de mon beau-frère comme si je voulais lui confier un secret de la plus haute importance. N'est-ce pas toi qui me disais il y a quelques années, un jour, tu deviendras un soldat d'Allah? Eh bien, voilà. Je suis maintenant bien armé pour combattre les impies. Mais ça, c'est une autre histoire. Entre nous, qui saurait mieux diriger le pays que ceux qui ont appris à l'aimer et qui connaissent le sens de l'histoire? Je ne vois pas où tu veux en venir, fit Salah Karkar en reculant un peu sur sa chaise. Je ne crois pas que le peuple soit capable de gouverner seul la Tunisie. Il ne faut pas se voiler la face. Le pays a besoin de gens de ta trempe. Tu dois accomplir la mission que Dieu a bien voulu te donner. Tu crois que je t'ai attendu pour agir en ce sens? S'exclama Salah Karkar avec orgueil. Je ne crois pas que le peuple soit capable de gouverner seul la Tunisie. Est-ce que tu serais d'accord pour rencontrer Mohamed Fawzi? Mohamed Fawzi? C'est un chef islamiste responsable du Grand Maghreb. Il est très puissant. Il aimerait te parler. Le poisson mordit à l'hameçon plus vite encore que je ne l'avais imaginé. Salah Karkar était même en proie à une furieuse agitation. Il se voyait déjà en haut de l'affiche, haranguant la foule de discours frénétiques. Je téléphonai immédiatement à mon supérieur pour le prévenir de la bonne nouvelle. La rencontre entre Salah Karkar et Mohamed Fawzi
eut lieu dès le lendemain à la maison de l'Ariana. Mais au moment où les négociations allaient être entamées, Mohamed Fawzi me glissa à l'oreille que ma présence n'était pas souhaitée. Mon orgueil en prit un sérieux coup. Je me promenais dans le jardin le temps de l'entrevue, les nerfs en compote. Le 10 mai 1985, à la fin de mon séjour, je fus contacté comme prévu par un des responsables locaux du réseau. Nous nous donnâmes rendez-vous à Tunis au café Le Diplomate, un hôtel de construction moderne situé au centre de la capitale. « Je suis vraiment heureux de vous rencontrer », commença le rissaliste tunisien. La trentaine, habillé à la mode des jeunes de l'époque, une barbe légère, signe de son appartenance au schisme, l'homme ne semblait pas vraiment dans son assiette. Il serrait la bouche en un rictus nerveux. « On dirait que je suis votre messie », dis-je avec un franc sourire. « L'heure n'est pas à la plaisanterie. J'ai de gros soucis. »« Nous en avons tous, dis-je, surpris de cette panique inattendue. La poursuite de la révolution en Tunisie n'est-elle pas un des objectifs prioritaires du réseau? C'est juste. J'ai envoyé plusieurs messages à Téhéran. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Je manque cruellement de moyens. De quoi avez-vous besoin précisément? D'argent, bien sûr. Comme tout le monde. Pourquoi voulez-vous des fonds supplémentaires? Parce que le nombre des recrues chiites ne cesse d'augmenter. C'est une vraie réussite. J'ai bien fait mon travail, figurez-vous. Et je suis seul pour former nos futurs soldats. Sans argent, comment voulez-vous retenir les jeunes qui ont donné leur vie au réseau? Il me faut de nouveaux locaux, plus de matériel, et surtout des formateurs. Je vois. D'où viennent les nouvelles recrues? Le schisme connaît beaucoup de succès dans le milieu intellectuel et les classes aisées, mais aussi dans les couches populaires. Il n'y a pas d'entre-deux. Dans l'arrière-pays, nous sommes également très écoutés. De nombreuses personnes sont prêtes à prendre les armes pour défendre notre cause. C'est pourquoi le réseau doit m'envoyer de l'argent, et vite. J'avoue ne pas comprendre la lenteur de leur réaction. Moi non plus, admis-je. Le rissaliste me tira le bras de ma chemise. Faites un geste. Me prenait-il pour le banquier d'El Rissali? Abou Ahmed m'avait-il présenté comme un haut responsable? Écoutez, je me charge de régler votre problème, je vous le promets. En échange, vous pouvez choisir parmi vos troupes les 10 meilleurs éléments. Vous les enverrez à Téhéran pour qu'ils reçoivent une formation idéologique et militaire. Former les futurs révolutionnaires tunisiens dans les camps iraniens, c'est une part de vos soucis en moins. Et puis, il est indispensable que nous puissions les tester, connaître leur résistance. La révolution est en marche, les choses vont bientôt s'accélérer. Affaire conclue, déclara mon interlocuteur, à présent rasséréné. Il me confia peu après un dossier détaillé sur ses activités et ses besoins. L'affaire avait été rondement menée. Je m'envolais pour Paris la tête haute, tel un guerrier glorieux dont le destin côtoyait désormais les pensées du Seigneur. Mission d'agent recruteur à Paris. À mon retour dans la capitale française le 12 mai 1985, je ne changeais pas mes habitudes. Le matin, je suivais les cours du lycée, les mathématiques, la physique, etc., en langue arabe. L'après-midi, je travaillais pour le compte du réseau. J'obtins aussi une carte de séjour provisoire valable pour une durée de 3 mois. En fin de semaine, je rendis visite à Abou Ahmed, curieux de la suite des événements. Comment s'est déroulé l'entretien entre Salah Karkar et Fawzi? M'enquis-je. À merveille. Salah Karkar croit fermement à la réussite de la révolution iranienne. Il ne voit aucune objection à collaborer avec un mouvement islamiste chiite. Sur ce point, il s'est montré d'une souplesse remarquable. Pour lui, les futurs dirigeants de la Tunisie doivent fonder leur politique sur la lutte contre l'Occident avec l'islam en tête de pont. Fawzi prétend que Salah Karkar est l'homme de la situation. Il n'y a pas que lui sur terre, grommelai-je. Je suis d'accord. Mais pour l'heure, nous sommes contraints de respecter la consigne. Fawzi et Salah Karkar ont commencé à mettre au point le plan du coup d'État sur 2 ans, de 1986 à 1988. Bourguiba sera fait comme un rat. Bourguiba est peut-être un rat, comme tu le dis, mais c'est aussi un homme respectable, continuai-je. Tu es tombé sur la tête. Bourguiba est un pantin, un agent de l'ennemi occidental. D'accord, mais la révolution religieuse exige-t-elle le recours systématique à la force? N'existe-t-il pas une autre voie que celle de la violence, une voie qui ferait de l'islam un vrai lieu de rencontre et d'échange? As-tu conscience de l'ineptie de tes propos? Il est impossible de négocier avec qui que ce soit, car l'islam tel que nous l'entendons n'est reconnu ni par Bourguiba ni par les pays occidentaux. Mais redresse un peu la tête, ouvre un peu les yeux. Prends garde à ce que tu dis, malheureux. C'est une menace? Idiot, tu sais bien que tu es mon ami.
Simplement modère ton langage car certains murs ont des oreilles. Sois patient, les choses iront de mieux en mieux. Je le souhaite. Voici le plus important, à présent. Nos patrons demandent que tu partes le plus tôt possible à Bruxelles pour y rencontrer les principaux responsables et réfléchir aux modalités de notre plan d'attaque. Ton séjour ne doit pas excéder 3 jours. Très bien, conclus-je sobrement, flatté au plus profond de moi. Le surlendemain, je gagnai la capitale belge, où je m'entretins principalement avec le frère de Mohamed Fawzi, dont j'avais déjà fait la connaissance à l'école LKM. Son pseudonyme était Abou Ouaji. Ensemble, nous élaborâmes un plan dont voici les grandes lignes. Pendant 1 mois, je devais guider Abou Ouaji et l'introduire en Tunisie dans le milieu islamiste, sans toutefois être son supérieur hiérarchique. Sur place, Salah Karkar se chargerait de sélectionner dans son réseau une vingtaine d'islamistes qui seraient invités à recevoir une formation religieuse, politique et militaire de 6 mois en Iran. Le retour vers Tunis ne pourrait être envisagé avant cette date. J'hériterais de la responsabilité de ces futurs jeunes terroristes, dont Abou Ouaji étudierait le caractère et l'aptitude au combat. Mon excitation grandissait de jour en jour, bien que je demeure partagé sur la pertinence des objectifs fixés par les dirigeants rissalistes. Mon ascension dans la hiérarchie, du moins telle que je la supposais, achevait de m'étourdir. Lorsque je revins à Paris, je me précipitai chez Abou Ahmed. « J'ai une excellente nouvelle à t'apprendre », m'annonça aussitôt mon ami. « Les patrons sont d'accord pour votre plan. » « Eh bien, apparemment, j'ai pris du galon, m'enthousiasmai-je. Pourtant, Abou Ahmed faisait grise mine. Il resta quelques instants silencieux. « Je ne suis pas certain que nous soyons sur la bonne voie », finit-il par dire du bout des lèvres. « Ce coup d'État contre Bourguiba me semble prématuré. Voilà que tu te mets à douter, toi, le plus ardent défenseur de la cause rissaliste ? À vrai dire, je ne fais pas confiance au MTI. » Cette méfiance subite trahissait une douleur beaucoup plus profonde. Incontestablement, mon ami n'était pas dans son assiette. Je supposais qu'il était froissé que les dirigeants l'aient écarté du circuit. « Fais-moi confiance, » dis-je d'un ton rassurant. « Je suis ton ami, et je connais bien mon beau-frère. C'est tout bon. » Certes, Salah Karkar est l'un de ses principaux animateurs, mais qui sait ce qui se cache derrière cette nébuleuse? Tu le sais, toi, peut-être? S'énerva Abou Ahmed. La discussion se termina dans la confusion. Dans les jours qui suivirent, j'héritais d'un compte bancaire sur lequel le réseau avait déposé la somme de 2000 $ américains, d'une carte bleue internationale et de travelling chèques pour un montant de 1000 $ américains. Ce compte fut ouvert dans l'agence du Crédit Lyonnais près de l'avenue de Wagram. Ma mission consistait à recevoir les candidats islamistes envoyés par Salah Karkar, à les interroger et à vérifier leur bonne foi. En tant qu'agent recruteur, je mettrais enfin en œuvre ce que j'avais appris de mes maîtres en Iran, à savoir tester les personnalités et vérifier les motivations des futurs soldats rissalistes. J'en retirais une certaine fierté. Ce premier contingent prouvait en tout cas que Salah Karkar tenait les engagements pris avec Fawzi, à savoir le respect de la parité entre sunnites et chiites. J'accueillis tout d'abord un couple, Sami et Samia Ayad. La jeune femme revendiquait son appartenance à la doctrine chiite, tout comme son époux. Les chiites acceptent les femmes dans les cellules armées. Leur but était d'acquérir une solide formation religieuse et militaire pour servir la révolution à tous les niveaux. C'était, disait-il, le rêve de leur vie. Sami avait étudié à Paris avant d'être expulsé du territoire, étant soupçonné d'avoir participé à un attentat à l'explosif contre un train près de Marseille. Il prétendait ne pas être lié à cette affaire, mais il en connaissait les auteurs, dont le réseau avait été démantelé par la police. Depuis son arrivée à Tunis, il participait activement au MTI. Après les avoir subtilement interrogés, je dressai un rapport que j'adressai au Centre culturel de Bruxelles à Abou Ali, l'un des responsables locaux. Selon moi, la passion révolutionnaire de Samia était bien réelle. Elle avait une très forte personnalité et parlait avec enthousiasme. Mais cette énergie fougueuse risquait de la pousser à agir un peu précipitamment et l'entraîner à commettre des erreurs. Par ailleurs, si elle manifestait une forme d'indépendance, elle ne supportait pas l'idée de vivre loin de son mari, ce qui était paradoxal. En somme, d'une nature entière et rigide, elle pouvait se révéler une révolutionnaire fidèle, mais aussi une farouche adversaire si elle se sentait trompée. Quant à Sami, son époux, il s'exprimait avec légèreté et présentait ses idées de façon sommaire et peu cohérente. Cela dit, son courage et sa haine de l'Occident étaient remarquables.
Il avait envie du risque et était le genre d'individu à accepter les missions les plus périlleuses, sans oublier d'être prudent. Homme d'action au grand cœur, il s'éloignerait discrètement en cas de désaccord, sans chercher à se venger. Peu de temps après, je reçus à Paris 2 nouvelles recrues, Abdeltif El-Tlili et Monghi El-Fatnassi, qui étaient des partisans de Salah Karkar totalement dévoués à sa cause. Là encore, en tant que garant des bonnes mœurs intégristes, je devais tester leurs convictions et leur attachement à la révolution. Lorsque j'informai Abou Ali de leur arrivée, celui-ci me donna l'instruction d'appliquer pendant 3 ou 4 jours le plan du désespoir. Quand les 2 soldats se présentèrent à moi, j'ai pris l'air désolé. « Pardonnez-moi, mais je n'ai pas l'argent nécessaire à votre hébergement. J'habite dans une chambre de bonne que je partage déjà avec un autre compagnon. Je suis pressé, je dois partir. Téléphonez-moi demain matin. » N'ayant pas prévu un tel accueil, les 2 jeunes garçons durent coucher à la belle étoile. Le lendemain, ils me contactèrent, comme convenu. De rendez-vous reportés en ligne téléphonique brusquement coupés, je les fis attendre la journée entière. Le soir, j'allais enfin rejoindre les 2 révolutionnaires en herbe. Leur état était pitoyable. Affamés, les yeux cernés, ils tremblaient d'énervement et de désespoir. Je les jugeais dès lors inaptes au combat, mais, me souvenant du traitement semblable que j'avais subi à Téhéran, je compatis à leur douleur et composai un rapport élogieux. À la demande d'Abou Ali, je les accompagnai en Espagne, au centre culturel de Madrid dont le responsable les prendrait en charge afin de brouiller les pistes, pour les envoyer ensuite en Syrie, pays ami des rissalistes, d'où ils rejoindraient l'Iran. Quelques jours après, je m'occupais de 2 autres islamistes, Abdullah et Ibrahim. Cette fois, il s'agissait d'hommes faits qui avaient dépassé la trentaine et qui appartenaient au mouvement du Front islamique tunisien. Dotés de ressources financières importantes, ils voulèrent s'assurer du sérieux de l'opération fomentée contre le gouvernement de Bourguiba, avant d'investir des fonds dans le réseau terroriste. Salah Karkar les avait invités à me rencontrer à Paris, afin que je leur livre les informations souhaitées. Après un exposé minutieux de la situation, je les conduisis en Espagne. Les aéroports étant sous surveillance policière, nous voyagions par le train. J'avais réservé toutes les places du compartiment pour éviter l'intrusion de personnes étrangères et j'avais tiré le rideau de la porte. Le paysage défilait à la fenêtre comme les images d'un film muet. Lors du trajet, je continuais de sonder leur soif révolutionnaire. « Comment envisagez-vous le futur État islamiste en Tunisie » demandai-je. « J'espère un pouvoir fort tourné entièrement vers le peuple » répondit Ibrahim. « Oui, mais sur quelle base religieuse? Le sunnisme est la seule voie possible. » Pendant ce temps, Abdullah, l'autre islamiste tunisien, nous examinait en serrant la bouche, les yeux exorbités, les mâchoires contractées. Il semblait souffrir de devoir attendre encore de longs mois avant de prendre les armes. Il était immobile, mais le balancement du train faisait remuer sa tête avec une régularité d'automate, comme le balancier d'une horloge. On aurait dit un insecte préhistorique prêt à jeter son poison mortel à la face de l'ennemi. « Que pensez-vous du schisme » poursuivis-je. « Je n'éprouve aucune attirance pour cette doctrine. »« Peu importe la diversité des cultes, » répondis-je. « Ce qui compte, c'est de mener la révolution à son terme par-delà nos différences. » J'utilisais évidemment la méthode prônée par Mohamed Al-Shirazi, le chef de l'entité apparente du réseau. Recourir au mensonge plutôt que prendre le risque de diviser les troupes. Moi qui avais pourtant détesté la perfide rhétorique du grand chef rissaliste, je la faisais à présent mienne sans l'ombre d'un scrupule. « Le pays dérive depuis de trop longues années, » reprit Ibrahim. « Il importe d'y remettre de l'ordre, d'inculquer au peuple le sens des valeurs de l'islam. Comment le réseau compte-t-il nous y aider? Tout d'abord par la formation. Si vous l'acceptez, vos hommes recevront à Téhéran un enseignement militaire et politique. Croyez-moi, le réseau est puissant et possède d'excellents maîtres, une solide expérience et des réserves d'armes importantes. D'accord. Mais sur le terrain, je veux dire en Tunisie, pour le coup d'État, et après, quel sera le soutien du réseau? Je ne saurais vous le dire dans le détail. Cela fait actuellement l'objet de discussions entre Salah Karkar et les dirigeants rissalistes. En revanche, je peux vous dire ceci. Dans la phase préparatoire, le réseau prêtera ses soldats. Après le coup d'État, ces ingénieurs en économie viendront vous épauler pour la mise en place du nouveau régime. Aurons-nous des garanties sur le retrait des forces rissalistes une fois les opérations terminées? Pour le savoir, il faut vous adresser à Salah Karkar, votre chef. Mais le pays restera entre les mains des révolutionnaires tunisiens. Le réseau n'apparaît jamais sur le devant de la scène. Il préfère travailler dans l'ombre,
question de sécurité. Je pense que vous avez saisi le sens de ma question, insista Ibrahim. Abdullah et moi-même, comme d'ailleurs quelques autres, nous allons verser des fonds importants dans cette révolution. Il serait regrettable que nous perdions notre mise. Les rissalistes vont également payer de leur poche. À ce titre, ils comptent sur la rigueur du MTI pour mener à bien ce coup d'État. Cette réponse fit taire les soupçons d'Ibrahim. Abdullah, qui était resté muet jusqu'alors, se pencha en avant et me secoua la main avec enthousiasme. Que ceux qui aiment le Seigneur connaissent leur heure de gloire. Arrivé à Madrid, je les présentai au responsable local, Saïd Moussab. À l'issue des pourparlers, des accords furent conclus. En échange d'un soutien financier, El Rissali consentait à former les partisans des deux hommes d'affaires islamistes tout en les laissant libres de pratiquer la doctrine sunnite. C'est dans ce cadre que j'examinais peu après la candidature de Mohamed El Harat. Cet individu me déplut fortement. Je le trouvais obtus, ultra-fanatique, réactionnaire, refusant d'écouter les idées de quiconque. Mais Salah Karkar m'ayant rappelé les termes des accords récents, je fus contraint de le diriger vers la Syrie. Tournée de préparation du coup d'État en Tunisie. Dans le courant du mois de mai 1986, Abou Ahmed revint soudain sur le devant de la scène pour m'annoncer que ma mission d'intermédiaire était momentanément ajournée. Je devais me rendre rapidement à Téhéran pour accueillir les éléments tunisiens et les former sur place. Cette nouvelle affectation n'était pas de mon goût, et je le lui signifiai immédiatement. « J'espère que tu n'as pas oublié que je devais être libre de choisir mes missions, » protestai-je. « Non, mais il y a certains impératifs auxquels on ne saurait échapper. Tu ne peux indéfiniment être à la fois dans le réseau et à l'extérieur, » explosa mon ami, visiblement lassé de mes réserves continuelles. Je n'ai pas manqué à ma parole. Les dirigeants n'ont pas à se plaindre de mon action. Après un échange animé au cours duquel je ne cédais pas d'un iota, Abou Ahmed en référa à nos supérieurs, qui acceptèrent mes exigences. Mais en contrepartie, je devais d'abord rejoindre la Tunisie avec Abou Ouadji, le frère de Mohamed Faouzi, pour l'introduire chez les islamistes locaux en mission de reconnaissance. Il fallait que je trouve le moyen de quitter le lycée libyen sans éveiller les soupçons. Aussi décidai-je d'adopter une position irakienne, en insultant ouvertement le gouvernement iranien et son peuple. Comme les lycéens palestiniens et égyptiens commençaient à défendre mon point de vue, cela inquiéta le directeur de l'établissement, qui finit par me chasser. Ma manœuvre avait admirablement fonctionné. Quelques jours avant mon départ, le père d'un élève vint m'aborder. « Voulez-vous entrer dans une école irakienne ?» me demanda-t-il. Je ne dis pas non, mais je dois pour le moment retourner en Tunisie. Mon père est très fatigué. Nous pourrions en reparler au début de septembre prochain. Bien sûr, je suis officiellement journaliste et réfugié politique, mais en vérité, j'appartiens au parti Baath irakien. Accepteriez-vous de vous joindre à nous ? Avec plaisir, répondis-je. C'est ainsi que j'assistais aux réunions secrètes du parti Baath à Paris, adoptant le rôle d'agent double tel que l'avait institué El Afghani. Un des partisans irakiens me confia d'ailleurs des documents destinés à un correspondant tunisien, des documents mis sous enveloppe cachetée et dont je n'ai pas connu le contenu. Par mesure de sécurité, j'en informais immédiatement mes supérieurs. Si je devais être arrêté par la police de Bourguiba, mieux valait que je passe pour un membre du parti Baath que pour un islamiste. J'avoue que je jubilais au fond de moi. Organisateur, recruteur, émissaire, agent double, je portais toutes les casquettes. Arrivé à la maison de l'Ariana, je présentai à notre famille mon ami saoudien, Abou Ouadji, venu au pays traiter quelques affaires commerciales. Ce dernier et Salah Karkar purent ainsi travailler en toute tranquillité au futur coup d'État contre le gouvernement Bourguiba. La maison vit ainsi défiler tout le gratin terroriste de la région. Des militaires comme Saïd El-Ferjani, mais aussi des hommes d'affaires et des inconnus dont l'identité ne me fut pas révélée. Comme cela avait été convenu lors des accords conclus à Bruxelles quelques mois auparavant, je me chargeai d'introduire Abou Ouadji dans le milieu islamiste tunisien. Durant un mois, nous rencontrâmes un grand nombre de révolutionnaires religieux, aussi bien dans les villages les plus reculés du pays qu'à Tunis. Ce voyage fut comparable à une tournée électorale menée à un train d'enfer. Analyser le moral des troupes, expliquer le bien fondé de l'islamisation du pays, encourager, réunifier, distribuer les rôles, régler les différends, former des espions, pactiser, installer des relais, distribuer des documents de propagande, préparer les futures manifestations contre le régime en place, organiser la machine de guerre dans ses moindres détails.
Abou Ouadji et moi retournâmes à Paris munis de nombreux rapports, évaluant les besoins en forces chiites en Tunisie. On se donna rendez-vous en Syrie. Retour à l'école LKM. Lorsque je débarquai à Damas, je fus hébergé durant une semaine par un ancien élève de l'école LKM, le temps d'obtenir les visas pour l'Iran. Le passage de la frontière syrienne ne causa aucune difficulté, ni pour moi, ni pour mon ami. En juin 1986, je retrouvai les murs de l'école LKM. Je remarquai aussitôt que de nouvelles nationalités figuraient parmi les étudiants. L'Afrique du Nord y était désormais fortement représentée. Pour le reste, rien n'avait changé. Le climat de tension, de guerre rampante, de suspicion, était toujours aussi lourd. Dès mon arrivée, El-Sheikh Ahmed, dit le menteur, me détailla mon nouvel ordre de mission, à savoir former les éléments tunisiens envoyés par Salah Karkar, en tâchant de les convertir en douceur à la doctrine chiite. Peu importait de passer outre les accords conclus avec Salah Karkar. À ce moment, mes doutes s'amplifièrent, et je réitérai mon souhait de retourner dans la capitale française avant les 4 ou 6 prochains mois. El-Sheikh Ahmed me le garantit. Le groupe d'élèves dont j'avais la charge comptait 10 individus. Les 4 premiers étaient des partisans de Salah Karkar. Le suivant appartenait au mouvement du Front islamique tunisien évoqué plus haut. 2 autres étaient des chiites, 2 autres encore avaient été recrutés par moi-même, et le dernier relevait du réseau européen. J'approchais alors de mes 20 ans, ce qui excédait à peine la moyenne d'âge du groupe, mais l'ascendant que j'avais acquis sur la plupart d'entre eux lors de l'étape du recrutement me rendait confiant. Au début, je les reçus séparément, chacun de ces entretiens faisant l'objet d'un rapport que j'adressais à mes supérieurs, de façon à établir le niveau de formation qui conviendrait à l'ensemble du groupe. Je caressais carrément l'ambition d'en faire des intellectuels au vrai sens du mot, et non des meurtriers assoiffés de sang. J'avais hérité d'un bureau situé dans le jardin de l'école, et doté d'un matériel informatique performant, un luxe de moyens que je m'empressais d'exploiter. Bientôt je commençais à éditer un journal titré « Informations sur l'Afrique du Nord » et affichant cette devise tirée du Coran. Lorsqu'un dépravé vous livre une nouvelle, vérifiez l'authenticité de ses dires. À travers cette publication destinée à l'information des élèves, je n'hésitais pas à distiller par-ci par-là des messages cryptés sur les activités secrètes du réseau pour qui saurait les déchiffrer, comme celle figurant en ouverture de mon journal, et qui signifiait dans mon esprit « Attention, le réseau peut vous mentir ». Cette publication présentait des articles d'information générale sur la vie politique, économique et culturelle d'Afrique du Nord, une sorte de revue de presse. Sa réputation grandit rapidement au sein de l'école. Ma volonté croissante de m'affranchir du terrorisme m'avait conduit à jouer sur plusieurs tableaux. Mais vu le succès de mon journal, mon travail d'éditeur me prenait de plus en plus de temps, et j'en avais moins pour m'occuper de mes propres cours. En plus de cette surcharge dont j'ai été en partie responsable, je dus bientôt assumer les plaintes de mes élèves, qui exigeaient à présent de recevoir une formation fondée exclusivement sur un enseignement politique et militaire, et non pas inspiré de la doctrine chiite. L'un des étudiants, celui qui appartenait au mouvement du Front islamique tunisien, considérait les chiites comme des athées. Il leur reprochait de négliger l'aspect religieux au profit du social et du politico-militaire. Pendant les cours, je marchais sur des œufs, redoutant l'incident fatal qui ferait exploser le groupe. Les élèves critiquaient mon manque de réalisme et m'accusaient de limiter mes cours à un enseignement théorique. La plupart du temps, les cours s'achevaient dans une furieuse cacophonie. Les étudiants tapèrent sur les tables, jetaient des projectiles à travers la salle. Ce climat proche de la mutinerie inquiétait la direction. Teki El Moudarissi, le grand maître des lieux, dut intervenir à plusieurs reprises pour calmer les esprits. Mais ce fut l'arrivée d'un 11e élève, Ibrahim, à qui Salah Karkar avait en fait donné les pleins pouvoirs sur le groupe des Tunisiens, qui déclencha leur division en 3 groupes. Les chiites conduits par Sami Ayad refusèrent de se soumettre à l'autorité d'Ibrahim, le représentant officiel de Salah Karkar, en prétextant qu'ils ne dépendaient pas du MTI et que Salah Karkar étant à des milliers de kilomètres de l'école, ils ne pouvaient en conséquence pas apprécier la réalité des faits. Ils exigèrent d'être rapatriés en Tunisie. J'appris par la suite qu'un compromis fut trouvé. Les rissalistes acceptèrent de leur assurer une formation militaire rapide, à la suite de laquelle ces éléments tunisiens consentiraient à partir en mission en Occident pour le compte indirect du réseau. Mohamed El Harat, la recrue provenant au mouvement du Front islamique tunisien, ne reconnaissait pas non plus l'autorité d'Ibrahim. Selon lui, Ibrahim n'était qu'une potiche aveugle.
Par ailleurs, il n'avait aucune estime pour les chiites qu'il jugeait trop éloignés des vraies valeurs de l'islam. Il allait même jusqu'à insulter les 12 imams infaillibles. Son opposition était si bruyante que les dirigeants rissalistes envisagèrent de l'éliminer. J'intercédais in extremis pour éviter que le sang ne se répande. Le Tunisien opposant fut renvoyé chez lui sans dommage. De leur côté, les partisans de Salah Karkar, conduits par Abd el-Tif el-Tlili, se pliaient volontiers aux ordres d'Ibrahim. Pour eux, le réseau devait impérativement respecter ses engagements, à savoir les former sur un plan militaire et non doctrinal. Aussi furent-ils dirigés vers une autre école, afin d'y recevoir un entraînement propre à l'action terroriste. La discorde était donc parvenue à un point de non-retour. Les premiers rapports que j'avais dressés à Paris au sujet de ces jeunes recrues avaient laissé entrevoir cette possible irruption de conflit, et cet embrouillamini découlait en réalité de la guerre souterraine que se faisaient d'un côté Salah Karkar et de l'autre les rissalistes, guerre que les antagonismes religieux venaient compliquer davantage. Mais peu importe les raisons, la cohésion du groupe des Tunisiens avait volé en éclats. J'avais failli à ma mission. Les dirigeants du réseau commençaient à me regarder d'un mauvais œil. De mon côté, totalement coupé des tractations préparatoires au coup d'État en Tunisie comme je l'étais, je me demandais parfois si ma nouvelle affectation en Iran n'avait pas été une manœuvre du réseau pour m'en écarter, ce qui renforçait mon agacement. Je demandais à El-Sheikh Ahmed de me dispenser dorénavant de la tâche de formateur, tant je semblais manquer des compétences requises en la matière. Je m'attirais un non catégorique, et j'eus à m'occuper de former des éléments chiites envoyés par mon ami Abou Ahmed. Je tentais lors des premiers cours de leur expliquer l'importance du combat idéologique permettant de convertir les sunnites au schisme, mais seule la lutte armée comptait aux yeux de ces jeunes illuminés. La guerre, le sang, l'odeur des explosifs, voilà ce à quoi ils aspiraient. La jeunesse s'était-elle transformée en une machine à broyer de la chair humaine? Je baissai les bras, essuyant un second échec. La direction me remplaça sur le champ. Dans la foulée fut créée l'école du Grand Maghreb, une école spéciale installée à la fois à Damas et à Téhéran, et réservée notamment à l'instruction des éléments tunisiens. À partir de là, les relations entre le réseau et moi se dégradèrent considérablement. Les rissalistes auraient été prêts à accepter mes exigences incessantes si je leur étais apparu comme un enseignant efficace. Mais comme mon indocilité ne s'accompagnait pas d'aptitudes pédagogiques majeures, il me trouvait de plus en plus encombrant. Les rancœurs du passé ressurgirent de part et d'autre comme un venin mortel, infestant les esprits, faisant régner la suspicion à un degré jamais atteint. Ils me réclamèrent tous les passeports en ma possession, y compris le mien. Je m'y refusais, sachant que j'en aurais besoin pour retourner à Paris. Bien que j'aie cru les avoir cachés en lieu sûr, ceux-ci me furent dérobés peu après. Je protestai haut et fort, traitant mes chefs de voleurs, tandis qu'on me reprochait mon incapacité à me soumettre aux ordres. La solidité de mon adhésion au réseau, déjà mise à l'épreuve à quelques reprises, se fissura un peu plus. Je voyais ma liberté rétrécir de jour en jour, et mes convictions suivaient le même chemin. Les responsables m'empêchaient de rentrer en France. Des espions me suivaient tout pas à pas. Des menaces de mort indirectes planaient en permanence sur moi. Un tel me disait qu'un de mes amis venait de succomber dans un tragique accident, qu'un autre avait été poignardé par un inconnu. C'était une véritable guerre des nerfs, une pression psychologique permanente. Pour le coup, je compris que j'étais en passe de devenir étranger au réseau. El-Sheikh Ahmed m'humilia encore davantage en me donnant une sale besogne. Sélectionner des adresses dans un fichier de plusieurs milliers de références et envoyer des documents de propagande dans le Grand Maghreb. L'échantillon devait comprendre un nombre de sélections bien définies par pays. Mauritanie, 50. Libye, 50. Maroc, 150. Tunisie, 400. Algérie, 3000. J'expédiais donc par semaine près de 1000 colis contenant des tracts, des journaux, des livres, etc. Soit directement depuis le territoire iranien, soit par l'intermédiaire des centres de Bruxelles ou de Madrid. Un travail ingrat, subalterne, sans rapport avec le rôle que j'avais tenu jusqu'ici. Au bout de 2 mois, El-Sheikh Ahmed m'ordonna de me préparer à partir en Belgique pour une dernière mission avant de retourner en France. Malgré mes réticences, une lueur d'espoir naquit au fond de moi. Le purgatoire était-il terminé? Allais-je réintégrer la cellule chargée de renverser le gouvernement de Bourguiba? Comme je devais passer les frontières sous identité saoudienne avec le prête-nom d'Hassan Ali El-Mahoun, je m'appliquais à intégrer les us et coutumes du pays du Golfe. Mes idées commençaient à s'éclaircir. Je m'étais désormais un peu détaché de la doctrine rissaliste, mais rien n'était encore joué. Je pouvais très bien prendre définitivement le large ou sombrer de nouveau.
Pour un homme, le sectarisme, qu'il soit religieux ou autre, est comme une drogue, un virus presque incurable qui en vient à faire partie de vous. Même lorsque le doute vous assaille et que l'envie d'en sortir vous tenaille, vous êtes toujours susceptible de retomber sous son emprise. Retour en Occident et rupture avec le réseau. Le jour du départ, je ressentis un profond soulagement. C'était au début du mois de novembre 1986. Je fis le voyage avec Ali Akbar El Moudarissi, sa femme et sa fille handicapées mentales, qu'il avait décidé de faire soigner à Bruxelles. Comme il ne parlait aucune langue en dehors de l'arabe et du perse, je devais lui servir de guide et d'interprète. N'était-ce pas en réalité la seule raison qui avait motivé mon rapatriement en Europe? Quoi qu'il en soit, je souhaitais me libérer de mes obligations rapidement dans l'espoir de regagner Paris, mais chaque fois El Moudarissi me collait une nouvelle mission. La dernière chose qu'il me demanda fut de servir d'interprète à un membre du réseau qui avait eu un accident. Une bombe avait explosé à côté de ce dernier, qui risquait de subir un grave handicap à la main. Il était venu en Belgique avec de faux papiers, envoyés officiellement comme militaire. Je devais traduire tous les mensonges qu'il racontait afin que le médecin ne se rende pas compte que c'était un agent islamiste. La fin décembre approchait, et la date de validité de mon passeport expirait le 1er janvier 1987. Si je continuais d'attendre de la sorte, j'allais bientôt me retrouver bloqué en Belgique. Or, je désirais plus que tout retourner à Paris. Cette ville était comme ma seconde patrie. J'y avais fait mes premiers pas d'homme à peine sorti de l'adolescence. Ma mère, l'être qui m'était le plus cher, y vivait. J'aimais la fièvre de ces rues grouillantes et cosmopolites. De plus, en vertu de l'accord passé avec mes supérieurs, j'étais officiellement autorisé à m'y installer. Alors, pourquoi le réseau semblait, il me faire barrage? Je voulus en avoir le cœur net. Quand pourrais-je rentrer à Paris? Demandai-je une énième fois à Abou Ali. Je n'en sais rien. Comment ça? Je n'ai pas reçu de directive à ce sujet. Il n'y a pas des directives qui tiennent. Il a toujours été dit que je devais être basé à Paris. La situation n'est plus la même aujourd'hui. La révolution prime sur les intérêts personnels. Nous devons tous nous plier aux exigences de notre projet commun. Il faut savoir être patient. À Bruxelles, je ne sers à rien, m'emportai-je. Je n'aime pas rester inactif. Et qu'en est-il du coup d'État contre Bourguiba? Sur ce dernier point, je n'ai aucune information. Pour ce qui concerne votre activité en Belgique, nous y réfléchissons. Vous vous moquez de moi, m'emportai-je. Pas du tout, je vous estime beaucoup. D'ailleurs, les dirigeants vous apprécient également. La flatterie n'est pas la réponse que j'attends. Ne vous froissez pas. On dirait que vous cherchez le mal pour le mal. Ne croyez pas que je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous avez envie que tout soit sous vos ordres. Voilà la vérité. J'espère que vous plaisantez. Reposez-vous quelques jours. Nous en reparlerons au calme. Ça oui, nous en reparlerons plus vite que vous ne le pensez. Faites-moi confiance. Cette discussion m'avait mis dans une colère noire. Je me sentais trahi, humilié, avec l'impression qu'on m'avait roulé dans la farine. Le flou dans lequel mes supérieurs me maintenaient mettait le comble à mon exaspération. Jusqu'à preuve du contraire, j'avais tenu mes promesses. Mais eux, avaient-ils respecté les leurs? À quoi jouaient-ils? Travaillaient-ils à ma perte? Mon passeport, une fois expiré, qu'allais-je devenir? En tout état de cause, je mesurais que je n'étais qu'une vulgaire marionnette entre leurs mains capricieuses, victime de leurs désirs changeants et incohérents. Ce n'était pas la première offense que je subissais, et je connaissais depuis longtemps leur goût pour la sédition et leur volonté de destruction, mais cette fois le désir de leur nuire commença à se frayer un chemin dans mon esprit. Comme souvent dans les histoires de grand banditisme, il suffit d'un détail infime pour que tout bascule, d'une parole mal placée ou mal interprétée pour que le dévouement se transforme subitement en esprit de vengeance. Entre les rancœurs du passé, les rêves brisés, les fausses justifications, je me révoltais. Et plus je me révoltais, plus l'idée s'imposait que les rissalistes étaient les pires ennemis de la terre. Presque sans réfléchir, de manière impulsive, je décidai de changer de destin. Je pris la décision douloureuse de m'enfuir afin de mener mon propre combat. Le 27 décembre, je prélevai sur mon compte la somme de $1000 américains. M'emparai d'un certain nombre de documents secrets sur les activités du réseau, du faux passeport d'Abou Ali et de matériel vidéo. Dans l'après-midi, je téléphonai à Abou Ali. J'en ai par-dessus la tête de vos manigances, lui déballai-je, les nerfs à fleur de peau. Je quitte le pays. Un bon conseil. Ne faites rien pour tenter de me coincer, sinon je donne votre passeport à la police et je leur révèle vos activités secrètes. Compris?
Et je raccrochais. Par ce chantage, j'employais la propre méthode des rissalistes, m'inspirant du vieil adage qui dit qu'il faut combattre le feu par le feu. Je venais de me mettre délibérément en marge du réseau. Désormais, le pire pouvait m'arriver. Obligé d'engager un bras de fer avec le réseau, je partais perdant, car le combat m'opposait, moi, un homme seul de 20 ans, à une armée endoctrinée. Mettre en pratique ce que j'avais appris de mes maîtres était la seule façon de lutter contre eux. Le lendemain matin, je pris l'avion et atterris à Madrid par un temps froid mais sec, sous un ciel d'un bleu métallique. Je n'avais pas le choix. Avant toute chose, il me fallait sonder le terrain. Tel un funambule sur la corde raide, la gorge nouée, j'entrais à pas compter dans le bâtiment du centre culturel, prêt à prendre la fuite au moindre mouvement suspect. Assis dans son bureau, Saïd Mouzab, le responsable local, semblait m'attendre. La direction vient de me contacter. Elle vous demande de rejoindre la Syrie immédiatement, m'asna-t-il. De quel ton vous me dites ça? Pensez-vous que l'heure soit à la plaisanterie? Non, mais je ne suis pas une simple marchandise. Vous êtes un soldat d'Allah. Un soldat que l'on maltraite. Le réseau avait garanti mon retour sur Paris. Selon Hedi El-Moudarissi, j'allais devenir l'un des piliers du futur État islamiste en Tunisie. Qu'en est-il aujourd'hui? Je vous retourne la question. Qu'en est-il de votre combat pour l'islam? Vous savez bien que les intérêts personnels doivent s'effacer devant ceux de la révolution. Vous avez agi tel un enfant gâté. Abou Ali n'a fait qu'appliquer les instructions venues d'en haut. Il était sur le point de vous envoyer en Syrie, où va s'ouvrir prochainement une école destinée à la formation des habitants du Grand Maghreb arabe. C'est pourquoi votre présence là-bas est indispensable. Mais les dirigeants savent que je suis inapte à ce genre de besogne. Ils vous donnent une seconde chance. J'ai déjà beaucoup payé. Non, loin de là. Comme je ne répondais pas, Mouzab ajouta « Donnez-moi votre passeport. Je vais vous en procurer un nouveau pour votre départ en Syrie. » Je me trouvais piégé. Le danger se rapprochait de moi irréversiblement. Je le sentais sans pouvoir expliquer sous quelle forme il apparaîtrait. Mouzab avait perdu son sourire. Il pianotait des doigts sur son bureau, manifestant que sa patience était près de le quitter. Sa gravité atteignait un point d'extrême tension. Pas de doute, je devais me soumettre avant de reprendre l'initiative. Je lui remis le document. « Passez demain à 14 heures. Où allez-vous dormir ce soir ?»« Chez un ami de confiance. » Je quittais le centre culturel, un peu assommé. L'étau des rissalistes se resserrait. Mais le matin suivant, après avoir repris des forces, j'étais fermement décidé à défier mes supérieurs. Sans plus attendre, je téléphonai à Mouzab. J'ai réfléchi. Je refuse de me rendre en Syrie. Je m'étais engagé pour une durée limitée, et celle-ci est arrivée à échéance depuis un certain temps déjà. Je n'irai pas non plus en Iran. Dorénavant, je n'accepte d'intervenir que sur le territoire français. Écoutez, la direction vous estime bien supérieur à Abou Ahmed. Elle veut traiter directement avec vous. D'autre part, le plan pour faire chuter Bourguiba est maintenant opérationnel. Les dirigeants tiennent à ce que vous participiez activement à la révolution tunisienne. Ah bon, une fois vous me dites la Syrie, ensuite la Tunisie. Vous voyez bien que tout ça n'est pas sérieux. Est-ce que je dois aller en Syrie ou en Tunisie? En tout cas, moi je pars à Paris. Ma décision est sans appel. Mais vous devez aller en Syrie avant. Après, de là-bas, on vous dira ce que vous devez faire et comment participer. Un frisson glacial me parcourut le dos. Je n'étais pas du genre à trembler devant le danger. J'avais été entraîné pour cela, et puis, je l'ai dit, j'avais conservé de mon enfance une forme d'insouciance qui me faisait relativiser les drames. Mais, connaissant la cruauté des rissalistes, je sentis pour la première fois une frayeur indicible s'emparer de moi. Nous nous sommes peut-être un peu emportés, marmonnai-je pour calmer le jeu. Laissez-moi quelques jours pour réfléchir. C'est tout ce que je vous demande. Bien sûr, je manœuvrais pour gagner du temps. Je n'avais aucune intention de revenir sur mon choix. La direction d'El Rissali ne pensait qu'à ses intérêts. L'être humain que j'étais n'avait aucune valeur en dehors du service de la cause. Ça ne faisait aucun doute. Je me rendis au consulat tunisien et expliquai que mon passeport et mon argent m'avaient été volés et que je devais rentrer au pays dans les meilleurs délais. Je fus agréablement surpris de l'accueil aimable qui me réserva le fonctionnaire. 3 jours plus tard, je revins récupérer mon laissez-passer. L'un des employés du consulat me conduisit en voiture à l'aéroport. J'étais tellement stupéfait des égards avec lesquels on me traitait que je redoutais un piège. Mais après tout, je préférais avoir à négocier avec l'administration d'un État suspecté d'athéisme plutôt qu'avec des islamistes terroristes. En fait, il n'en fut rien. Les fonctionnaires du consulat avaient vraiment cru à mon récit.
Contrairement à ce que les rissalistes s'étaient acharnés à me mettre en tête, il existait donc au sein du pouvoir tunisien des hommes ouverts, prêts à rendre service. L'apprentissage de la peur. Je débarquai à Tunis le 2 janvier 1987, sans encombre et aussi libre que l'air. Pourtant, sitôt que j'eus posé le pied sur la terre natale, je ressentis un sentiment étrange. Il semblait que la guerre civile allait éclater d'un moment à l'autre. Partout, les agents de la police nationale patrouillaient. Les gens pressèrent le pas comme si un orage était imminent. Les sirènes retentissaient dans les rues de la ville. Le jour de la Révolution avait-il été avancé, ou était-ce une projection de mon esprit en proie au tourment? Quand le taxi me laissa devant la maison de l'Ariana, Salah Karkar sortit de la villa et s'avança vers moi d'un pas rapide comme s'il m'avait guetté depuis des heures. Comme je l'appris par la suite, il avait été élu président de MTI en 1985. Mais il avait aussi constitué son propre groupe de fidèles au sein du MTI. Il menait ainsi un double jeu, à la fois par ses responsabilités au sein du MTI et comme dirigeant d'un groupe parallèle dont l'activité était tenue secrète. Si la situation lors de la Révolution venait à être bloquée, ce groupe réunissant des hommes entièrement voués à sa cause pourrait intervenir pour faire pencher la balance en sa faveur et s'emparer du pouvoir tunisien si l'opportunité s'en présentait. Avec cette roue de secours en cas de défaillance du MTI, Salah Karkar, prévoyant et méfiant comme il l'était, avait assuré ses arrières. Dans la lutte pour accéder au pouvoir, tous les coups sont permis. Après de brèves salutations, il passa immédiatement aux choses sérieuses. Alors, quelles sont les nouvelles? Je gardais bien entendu sous silence mon contentieux avec les rissalistes. L'objectif était de rassurer Salah Karkar et de gagner du temps. Les chefs du réseau se félicitent de l'avancée des négociations avec le MTI. Mais encore, sois plus précis. Sans vouloir te jeter des fleurs, continuai-je. Je crois savoir que tu es très apprécié en haut lieu. Mes chefs comptent sur tes qualités de combattant pour changer la face du pays. Quel est ton rôle à présent? À quel titre? Demandai-je prudemment. Entre le réseau et la Tunisie, je veux dire. Il n'a pas changé. Avec Mohamed Fawzi, je suis le représentant officiel d'El Rissali. Salah Karkar me posa sa main sur l'épaule. J'ai toujours su que tu étais un vrai croyant et un militant, dit-il avec une gravité parfaitement mise en scène, mais dont je ne fus pas dupe. L'avenir est à nous, rétorquai-je avec la componction qui s'imposait. À mon réveil, je fis les 100 pas dans le jardin. Ce jour-là, je compris combien mon avenir était gâché. J'avais beau m'être mis à l'écart du réseau, je demeurais devant la loi un intégriste passible d'une très lourde peine. En plus, l'idée de déclarer la guerre aux rissalistes germait dans mon esprit. L'heure de la riposte avait sonné. Je téléphonai à mon ami marocain de Madrid pour qu'il m'expédie les documents secrets pris au Centre culturel de Bruxelles, qui compromettaient plusieurs hauts membres du réseau. Quand je les reçus quelques jours après, je les enterrai dans le fond du jardin. Puis j'allai rendre visite à Abdeltif El-Tlili, alias Samir, qui venait juste d'arriver de Téhéran. Grand, mince, moustachu, la peau mate, El-Tlili était le bras droit de Salah Karkar, assurément son plus fidèle soldat. Mécanicien de profession, il avait, comme beaucoup de jeunes manipulés par les promesses admirables des islamistes, quitté la sécurité de son emploi pour rejoindre le camp des islamistes. Expérimenté dans l'utilisation des armes, il avait suivi en Iran une formation militaire. Je me méfiais de lui comme de la peste. « Depuis quand es-tu rentré de Téhéran » lui demandai-je. « Environ une semaine » répondit El-Tlili. « À Téhéran, quoi de neuf ?»« La routine, toujours la même chose. »« Tu sembles un peu amer » fis-je pour le provoquer. « Regretterais-tu ton engagement dans le réseau ?»« Parlons plutôt de toi » répondit-il, cherchant visiblement à faire diversion. « Est-ce que tu sais quand la révolution sera déclenchée ?»« Ça ne devrait pas tarder. Mais tu dois avoir des informations par Karkar, non ? Ah, parfois j'ai l'impression que l'on se moque de nous. Je vais te faire une confidence, continuai-je, sentant que El-Tlili n'espérait que cela. Moi aussi, je suis traversé par le doute. Jamais l'esprit tranquille, des situations floues, des ordres venus d'en haut sans aucune explication, susurra El-Tlili, laissant entendre qu'il partageait implicitement mon découragement. Pour tout te dire, je n'ai plus confiance dans le réseau. Nous sommes de vulgaires pantins entre leurs mains. Tu as entièrement raison, moi aussi je suis dégoûté. D'ailleurs, tu devrais te méfier. Mouzab a contacté ton ami Elias pour lui demander de faire savoir dans les milieux chiites et sunnites que tu es un espion au service de l'Irak et du gouvernement tunisien. Cette nouvelle me laissa sans voix. L'objectif du réseau est clair.
me fermer toutes les portes de manière à m'isoler complètement. Elias était un de mes meilleurs amis, également chiite. Nous nous étions rencontrés quelques années plus tôt et n'avions jamais cessé de correspondre depuis. S'il existait dans mes relations quelques personnes de confiance, Elias en faisait partie. Je ne pouvais pas croire aux allégations d'El-Tlili. « Ilyes, dis-je enfin, tu es sûr ?» « Certain. Quand j'ai eu quitté El-Tlili, je m'empressais de téléphoner à Elias pour en avoir le cœur net. Tu m'imagines en espion ? El-Tlili exagère, me dit Elias. Que sais-tu, Elias ? Parle-moi franchement. J'ai appris que le réseau avait chargé quelqu'un de te filer pour te suivre. Malheureusement, je ne connais pas son identité. Si tu crois que je suis cette personne, j'en serais très triste. Celui qui est déchargé de me filer, c'est El-Tlili. C'est probable. Sois prudent, mon ami. Je ne voudrais pas te perdre. Pour moi, il n'y avait aucun doute possible. El-Tlili était bien l'agent chargé de me contrôler. Pour la première fois, je sentis dans ma chair le souffle de la peur. Le réseau pouvait faire n'importe quoi dans son intérêt. Je ne savais pas quoi, mais tout était possible. Je devais m'attendre au pire. C'était comme une machine énorme, monstrueuse, qui venait de se mettre en marche contre moi. Une machine invisible, aveugle, programmée pour me faire du mal d'une façon ou d'une autre. Désormais, j'en avais fini de m'endormir sans risquer de me réveiller en sursaut, les sens en alerte au moindre bruit suspect, de marcher dans la rue sans me retourner. Jamais plus je ne saurais quelle route emprunter pour déjouer les pièges. Je n'aurais de cesse de suspecter mes amis, un passant fouillant la poche de son veston, le coup de frein brusque d'une voiture. J'allais une seconde fois rencontrer El-Tlili pour tâcher à le démasquer. Les rissalistes sont tous des pourris, lançai-je. Je vais les dénoncer au gouvernement tunisien. Eh, attends un peu, rétorqua El-Tlili. Nous avons encore besoin d'eux pour le moment, soyons plus malins. Le réseau a promis de fournir des armes via l'Allemagne et l'Espagne. Jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu de ce côté-là. Attendons de recevoir la livraison. Ensuite, nous pourrons les dénoncer. Tu crois qu'ils vont le faire ? Écoute, une première cargaison en provenance de Libye est arrivée. Nous l'avons aussitôt cachée dans la forêt. Le plus important reste à venir. Que penses-tu de ça ? El-Tlili cherchait à me faire parler de manière à nourrir ses rapports destinés à Mouzahab, à coup sûr. J'abrégeai la conversation. Depuis ce jour, je pris des précautions énormes dès que je devais sortir de la maison. Chaque jour, je redoutais le coup de poignard ou la détonation qui viendrait me faucher au coin de la rue. Pour me protéger, je prenais mes rendez-vous au dernier moment, changeais constamment de trajet, ne téléphonais jamais de la maison, ne faisais confiance à personne. Mon père n'avait aucune idée de la situation dans laquelle je me trouvais. Nous vivions dans deux mondes différents, comme nous l'avions toujours fait. Je continuais de voir secrètement Elias. Par son intermédiaire, j'utilisais le réseau à mes propres fins. Lui et moi avions réuni des jeunes chiites dans l'idée de mener une révolution religieuse fondée sur la lutte pacifiste, à l'image de celle menée par Gandhi. En agissant de la sorte, non seulement je ne m'avouais pas vaincu, mais je doublais El Rissali. C'était une façon de crier à la face de mes anciens maîtres que moi aussi, je pouvais les manipuler. Car, au fond, je croyais encore à la création d'un État islamiste dans mon pays, mais à ma manière, sans recours à la force, par la seule volonté du peuple. À ma demande, Elias demanda aux rissalistes l'autorisation d'élargir son groupe de 7 à 14 individus. Le réseau accepta à condition que ses partisans soutiennent le MTI tout en faisant courir la rumeur que Salah Karkar s'était converti au chiisme et était devenu pro-iranien. Dans les milieux islamistes où l'information circule à grande vitesse et où la passion est reine, une rumeur peut en effet ruiner en peu de temps la réputation la plus solide. Salah Karkar, le MTI et Al-Rissali. Pour rappel, l'organisation islamique sunnite, fondée en 1928 en Égypte par Hassan el-Banna, prône en apparence une lutte non violente contre la laïcité et les valeurs occidentales, mais porte une idéologie totalitaire qui englobe tous les aspects de la vie sociale, politique, économique et militaire, tous les moyens étant bons pour restituer la khilafa islamique sur le monde. Pour ses membres, la religion d'Allah contient tout et demeure valable pour tous les hommes, en tout temps et tout lieu. Connus pour leur accoutrement passéiste, ils forment une confrérie dont le but est d'appliquer à la lettre l'islam orthodoxe pour pallier à l'éloignement des préceptes de l'islam dans la société moderne. Cette idéologie s'est propagée dans le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. En Tunisie, Rached El-Ghanouchi, fondateur du MTI dans les années 70, suit l'exemple d'Hassan el-Banna, des frères musulmans et de Sayed Qutb,
qui constitue la référence en matière d'islam politique. Le mouvement infuse les milieux universitaires. Comme El-Banna en Égypte, El-Ghanouchi crée son propre réseau secret. Il envoie les jeunes diplômés du mouvement infiltrer les organes étatiques, dont la sécurité et l'armée. En 1981, suite à plusieurs actes de violence, l'État mesure le danger que représente le mouvement. Une centaine de membres sont arrêtés. El-Ghanouchi est condamné à 11 ans de prison ferme et Karkar à 10 ans. El-Ghanouchi, plus modéré, traite avec le Premier ministre Mohamed Mzali, ce qui aboutit à leur libération en août 1984. La Tunisie connaissait alors une grave crise économique. L'augmentation du prix du pain suite aux exigences du Fonds monétaire international avait soulevé en décembre 1983 les émeutes du pain qui avaient causé plus de 70 morts. Après cela, Bourguiba, vu la fragilité du gouvernement et son propre état de santé, avait dû accepter avec les pays du Golfe un accord comportant le retour aux valeurs de l'islam en Tunisie, dont l'arabisation de l'éducation. Cet accord laissait les mains libres aux islamistes pour endoctriner la société sous le contrôle de Mzali, proche de l'Arabie saoudite, qui briguait la succession de Bourguiba et avait donc besoin d'eux. Le MTI revint occuper les mosquées, multiplia les associations et devint avec la complicité de Mzali la principale opposition au régime de Bourguiba. Depuis leur sortie de prison, Salah Karkar accusait El-Ghanouchi de trahir les valeurs du mouvement. Selon lui, le MTI n'aurait pas dû accepter de rapprochement avec l'ennemi de l'islam qu'était Bourguiba. Il présenta un plan pour changer la structure du mouvement et établir les règles à appliquer au sein du MTI. Cette demande fut ignorée, ce qui renforça sa rancœur. Selon lui, le MTI était devenu la propriété privée de El-Ghanouchi, qui prenait les décisions seul. Ne pouvant pas contrer ouvertement Ghanouchi dans sa démarche car celui-ci avait un fort soutien à l'intérieur du mouvement, Salah Karkar commença à créer son propre réseau. Cela mettait Ghanouchi dans une situation délicate vu l'accord conclu avec Mzali de ne pas travailler en secret, qui l'avait conduit à mettre en veilleuse son propre réseau d'infiltration des organes gouvernementaux. Mais il ferma les yeux sur les agissements de Salah Karkar et continua de son côté à renforcer ses relations avec les pays du Golfe. Quant à Salah Karkar, il s'efforça de dresser l'opinion publique mondiale et les ligues des droits de l'homme contre la politique de Bourguiba. Ma sœur m'a confié qu'il contactait par lettre des organismes comme Amnesty International pour dénoncer la situation scandaleuse subie par les islamistes en Tunisie. À l'intérieur du mouvement, il eut le soutien des jeunes activistes. Cette démarche lui permit au bout d'un an d'accéder à la tête du mouvement. El-Ghanouchi s'étant mis en retrait en 1985. Quand je recontactai mon beau-frère en 1985, il était le chef absolu du MTI. Il discuta et conclut lui-même les accords avec El-Rissali dans le cadre de son projet de rapprochement avec tout organisme islamiste quel qu'il soit, même chiite. Cela ne plaisait pas à Ghanouchi qui se rapprochait du salafisme et misait sur les pays du Golfe aux dépens des chiites. Salah Karkar traitait quant à lui avec tous les organismes sociaux ou politiques qui portaient les intérêts de l'islam. Jamaat al-Tabligh, les frères musulmans, les hommes d'affaires ibadites, il avait des relations partout. Il conseillait aux jeunes d'apprendre l'art de combat en rejoignant des clubs de karaté. Ma sœur animait un réseau de femmes. Si le réseau de El-Ghanouchi était orienté vers les institutions étatiques, lui développait le sien au sein de la société. D'après les informations que j'ai pu recueillir auprès de plusieurs sources, voici les accords qui furent conclus entre les rissalistes et lui. Le réseau fournit 50% des besoins matériels. Il s'engage à former les soldats du MTI sur les plans politiques et militaires et met à sa disposition des spécialistes en explosifs afin de coordonner des opérations sur le terrain. Il se charge de livrer au MTI l'armement nécessaire et assure sa distribution sur le territoire tunisien. Les partisans peuvent utiliser les filières du réseau pour mener une campagne de dénigrement contre le gouvernement de Bourguiba dans les pays arabo-islamiques. Les rissalistes déjà sur place, soit 200 à 300 éléments, se mettent à la disposition du MTI si nécessaire. Cet effectif sera renforcé en puisant dans le vivier des 2000 chiites tunisiens pro-rissalistes. En cas de succès, le réseau envoie ses instructeurs aider à la formation du nouveau gouvernement et à la conduite des affaires du pays pendant une période de 6 mois. Enfin, en cas de défaite, il garantit la sécurité des dirigeants du MTI et leur fuite à l'étranger. En contrepartie, El-Rissali est autorisé à diffuser dans le pays des outils de propagande passant sous silence les points d'opposition entre sunnites et chiites. Le MTI dispose lui-même d'un premier stock d'armes et d'un soutien financier important de la part d'hommes d'affaires tunisiens. Il compte 2000 partisans prêts à prendre les armes à tout moment.
dispersés dans l'armée tunisienne, la garde nationale qui fait office de police et le ministère de l'Intérieur. Parmi ces partisans se trouve un noyau dur de 200 personnes, pouvant faire circuler les armes, soulever la population et organiser des manifestations de soutien lors du coup d'État, ainsi que des cadres et des ingénieurs habitués à l'exercice du pouvoir et une troupe d'élite rompue au maniement des armes et à l'action terroriste. 1 million de personnes soutiennent le MTI à travers le pays, dont 200 000 dépendant directement de la cellule de base, prête à déclencher des manifestations sur le territoire. Une carte des sites stratégiques est mise au point en prévision de coloniser le centre de la Tunisie et Bizerte pour contrer une éventuelle offensive étrangère. Tels furent les accords secrets négociés entre les rissalistes et le MTI, notamment lors des 2 rencontres entre Salah Karkar et Mohamed Fawzi, puis Abou Ouadji. Je précise que Salah Karkar négocia ces accords en son nom propre. En sa qualité de chef militaire du MTI, ce ne fut qu'ensuite qu'il informa Rached El Ghannouchi et Abdel Fattah Mourou afin d'obtenir leur approbation. Dès 1985, les rissalistes avaient édifié les premières bases de cette action en formant en Iran une centaine de terroristes choisis dans la jeunesse tunisienne. Des cellules isolées de 3 personnes isolées les unes des autres furent constituées. Celles-ci créaient à leur tour de nouvelles cellules du même calibre, pas plus de 12 individus, et ainsi de suite. Les éléments étaient sélectionnés selon les critères suivants. Être attiré par la guerre sainte, mais surtout souffrir de problèmes familiaux. Échecs scolaires, mésententes. Cette sélection visait des exclus, des êtres malléables à qui l'on ouvrait la voie du paradis en leur proposant de mourir pour l'islam. Après un sérieux lavage de cerveau, ceux-ci étaient relâchés dans la nature et commençaient à opérer, multipliant les attentats contre les forces de l'ordre, les sites touristiques, etc. Leur manque d'expérience et la carence affective où ils se trouvaient les poussaient à la faute, si bien que la police les arrêtait assez vite. Une fois emprisonnés, la majorité d'entre eux regrettèrent leurs actes, mais c'était trop tard. En fait, cette politique de la terre brûlée constituait la 2e phase du plan organisé par les rissalistes en association avec Salah Karkar, la taquilla n'ayant pas de limite. Ces arrestations étaient souhaitées. Les islamistes ne se privèrent pas d'accuser le gouvernement de traquer de pauvres adolescents exclus de la société, sans respect des droits de l'homme, et raflaient ainsi la mise. La popularité des opposants religieux grandissait dans le pays, de la capitale aux régions les plus reculées. La trahison d'El Ghannouchi et le coup d'État. Lorsque je rentrai à Tunis début 1987, Bourguiba, conscient du complot que préparait Mzali, l'avait viré et remplacé quelques mois auparavant par Rachid Sfar. Zine El Abidine Ben Ali venait d'intégrer le gouvernement Sfar en tant que ministre de l'Intérieur. L'affrontement entre l'État et les islamistes commençait, des manifestations déclenchées par les hommes de Salah Karkar éclatèrent de partout. Je pus suivre la situation de près car mon beau-frère commandait ces groupes depuis notre maison de l'Ariana. Il envoyait des hommes s'entraîner militairement en Iran et au Soudan, mais certains étaient entraînés à l'Ariana même, dans la forêt de Nali, près d'une carrière de pierre. Personne ne s'en doutait car les explosions à la dynamite étaient courantes dans le coin. Par ses relations, Salah Karkar faisait venir clandestinement des armes d'Allemagne et de Libye. Contrairement à El Ghannouchi qui laissait ses cellules agir par elles-mêmes, il ne pratiquait pas les actes terroristes contre les civils et les touristes. Il dirigeait lui-même les manifestations. Je l'ai ainsi vu distribuer ses ordres pour la grande manifestation de la cité de Bab el-Khadra. Son projet consistait à fomenter un mouvement de protestation populaire généralisé dans le pays. Quand la situation dégénérerait, comme en Iran, il interviendrait avec les groupes armés dont ses fidèles occupaient déjà les postes clés au sein de l'État. Ghannouchi était alors sous résidence surveillée. En mars, il fut officiellement arrêté avec des milliers d'islamistes. En revanche, Salah Karkar se cacha à l'Ariana chez une personne ibadite et continua de tirer les ficelles du mouvement de protestation. L'été 1987, les manifestations passèrent à la vitesse supérieure, et le 2 août, la veille des 84 ans de Bourguiba, une série d'attentats furent commis dans des hôtels de Sousse et de Monastir. Suite à ces horreurs, les membres du MTI furent arrêtés en nombre. Je fus moi-même arrêté en septembre ainsi que les 16 membres de mon groupe. Le premier arrêté fut Fawzi El Warteni, qui fut torturé de façon intense. Le reste du groupe suivit, et je fus pris en dernier. Je fus transporté au poste de police de Wardia puis transféré à Bouchoucha. Dans le journal El Chourouk, le journaliste Kamel Labidi a écrit
Le chef d'un groupe terroriste, Mohamed Karim Labidi, a été arrêté avec 16 personnes. Ce groupe terroriste pro-iranien travaillait avec le MTI pour semer la panique en Tunisie. Suite à cette arrestation, la Tunisie a interrompu ses relations avec l'Iran et son attaché culturel de l'ambassade a été expulsé. Tout ce qu'il s'est passé pendant cette arrestation, je ne l'ai su qu'après. Les dirigeants du MTI furent condamnés le 27 septembre 1987 aux travaux forcés à perpétuité. 7 d'entre eux furent condamnés à mort, dont Salah Karkar qui était en fuite. El Ghanouchi, incarcéré au moment des faits, ne fut pas condamné à mort bien que Bourguiba ait demandé son exécution. Ben Ali, promu ministre d'État chargé de l'Intérieur en mai 1987, fut nommé Premier ministre le 2 octobre de la même année, tout en conservant le portefeuille du ministère de l'Intérieur. Il obtint à travers mon arrestation des preuves de l'implication de mon beau-frère avec l'Iran. Après qu'il eut donné l'ordre d'arrêter Salah Karkar, l'Arabie saoudite, ennemie de toujours de l'Iran, soutint son accession au pouvoir. Les accords pris avec l'Arabie promettaient une passation de pouvoir, sans trop déroger aux lois de la Constitution. Ben Ali maîtrisait la situation. Le soutien des pays étrangers lui étant acquis, le coup d'État constitutionnel contre Bourguiba suivit son cours. Ben Ali rencontra séparément les deux forces importantes de la Tunisie, les bourguibistes représentés par Habib Ammar et les islamistes représentés par Rached El Ghanouchi. Il conclut avec Habib Ammar que Bourguiba était trop âgé pour gouverner, que le pays était en danger, et que s'il tombait entre les mains des islamistes, le bourguibisme disparaîtrait. Habib Ammar fut convaincu et aida Ben Ali, qui le limogea néanmoins 8 mois après la réussite de l'opération et son arrivée au pouvoir. De l'autre côté, il s'entretint avec Rached El Ghanouchi qu'il mit en garde contre Salah Karkar et la dangerosité de son implication avec le réseau chiite. Je ne sais pas si l'entretien fut direct, mais les informations que j'en ai viennent d'une source proche de son organisateur, Abdel Fattah Mourou, un personnage clé du MTI. Abdel Fattah Mourou était avocat. C'était lui qui avait connu El Ghanouchi en premier. Il cultivait de bonnes relations avec les autres fondateurs du MTI, comme Hamida Ennaifer, mais aussi avec les cheikh de Zitouna et les personnalités politiques influentes à l'intérieur du pays. Connu par ses multiples voyages vers l'Europe et les pays du Golfe, il avait des relations à l'étranger avec des dirigeants importants comme Kadhafi, mais aussi en Arabie Saoudite et en France. Il fut arrêté en 1981 avec les dirigeants du MTI. Condamné à une lourde peine, il fut libéré avant tous les autres et contacta Mzali avec la bénédiction de El Ghanouchi pour trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. Ce fut la fameuse lettre où il promettait de protéger la Constitution et de ne pas menacer la République qui, transmise à la présidence par Mzali, convainquit Bourguiba de libérer les dirigeants du MTI Salah Karkar, surnommé Abdel Fattah Mourou, le loup. Il en parlait comme d'un homme dangereux, à multiples facettes, qui jouait sur tous les tableaux. Si l'on voulait transmettre une information à l'ennemi, il n'y avait qu'à en parler en présence de Mourou. En même temps, l'équilibre du MTI se maintenait grâce à lui. Il empêchait la rupture entre El Ghanouchi et Salah Karkar. Ce dernier comptait énormément sur Mourou, malgré le peu de confiance que celui-ci lui inspirait et sa relation étroite avec El Ghanouchi. Abdel Fattah Mourou avait quitté la Tunisie en 1986, alors que la situation était devenue critique entre le MTI et le gouvernement. Il avait effectué une série de rencontres en France avec François Mitterrand et en Allemagne, puis s'était installé en Arabie Saoudite. Il travaillait désormais dans le cadre de la Constitution. Dans ce nouveau contexte, il abandonna Salah Karkar, se rapprocha de Ben Ali, contribua à la libération de El Ghanouchi et organisa le soutien à Ben Ali avec la complicité de El Ghanouchi et de son réseau armé. Il obtint en contrepartie de changer le nom du MTI, qu'il nomma Ennahda. Ben Ali réussit donc son coup d'État le 7 novembre 1987 avec l'aide des pays étrangers, d'Habib Ammar et de la branche modérée du MTI. Ma sœur Samira me confia plus tard comment cela s'était passé pour Salah. Celui-ci suivait un programme bien déterminé consistant à soulever le peuple sans coup d'État, ni sang versé, en enchaînant les manifestations de juillet à décembre 1987, jusqu'à l'avènement d'une révolution à l'échelle nationale. Là, ces groupes occuperaient les points stratégiques culturels et économiques du pays. Parallèlement, la branche de El Ghanouchi investirait la police et l'armée, brouillerait les radars et utiliserait les avions militaires pour attaquer le palais de Carthage, le ministère de l'Intérieur et libérer les prisonniers. Mais le groupe de la sécurité de El Ghanouchi l'informa qu'on n'attendrait pas le mois de décembre
et qu'un coup d'État était prévu pour le 8 novembre. Quand Salah demanda une explication à ce changement de plan, il lui fut répondu que la vie de Rached était en danger, car il serait exécuté auparavant. Salah ne prit pas en compte cette réponse et continua son action, ignorant que El Ghanouchi et son groupe l'avaient trahi et qu'ils étaient de mèche avec Ben Ali pour renverser Bourguiba avec la bénédiction de l'Arabie saoudite et de l'opinion internationale. Mais Ben Ali était plus malin. Il n'avait accordé sa confiance ni à El Ghanouchi, ni aux bourguibistes, ni aux autres opposants. Il trahit tous ses alliés et fit son coup d'État tout seul, un jour à l'avance, en manipulant la constitution tunisienne. Pendant cette période, j'étais en prison à Bouchoucha. L'inspecteur qui m'interrogeait m'informa que Bourguiba avait demandé notre condamnation à mort, à moi et à mon groupe, et que je risquais la peine capitale. J'avais à peine 21 ans. Je vis ma vie défiler, pourtant je n'arrivais pas à croire que j'allais mourir déjà. Ce qui me perturbait plus, c'était de ne pas savoir qui m'avait dénoncé. J'avais été très discret, et personne ne me connaissait. Cela pouvait-il être le fait du hasard? Au début, je crus à la version de l'inspecteur qui prétendait que c'était un coup de fil d'Espagne, venu d'un autre réseau islamiste qui avait su que je travaillais contre eux en Tunisie. Après cela, je suspectais Salah Karkar. Mais avec le temps, je compris que notre arrestation avait dû faire partie des accords conclus entre Rached El Ghanouchi et Ben Ali. J'ai vu pendant mon arrestation des hommes appartenant au groupe de Salah Karkar être incarcérés l'un après l'autre, jour après jour. Le plus intrigant, c'était que le gouvernement tunisien ne pouvait pas connaître ces gens. J'ai vu Samir El-Tlili, qui m'avait rejoint autrefois en Iran, arriver à la prison sur un brancard avec des balles dans le corps. Tout cela m'a confirmé que Rached El Ghanouchi, qui connaissait tout l'entourage de Salah, avait vendu ce dernier avec son réseau au complet. Il était devenu un serviteur de Ben Ali, ce que résume cette petite phrase lâchée lors d'un discours politique: « On a confiance en Allah et en Ben Ali ». Quoi d'étonnant de la part d'un homme dont ma sœur m'a raconté qu'il s'était constitué en prison un pécule avec les dons des familles des prisonniers, en prétendant que l'État tunisien confisquait l'argent envoyé. Rached El Ghanouchi avait trahi les siens, il avait voulu diriger le MTI à lui tout seul, et il s'était fait trahir à son tour par Ben Ali, causant la perte des deux branches du MTI. El Ghanouchi eut en 1988 le feu vert pour redémarrer son action avec Abdel Fattah Mourou, sous le nom d'Ennahda. Saïd El Ferjani démissionna de l'armée et s'exila à Londres, où il mène des affaires prospères grâce à ses contacts en Turquie et dans les pays du Golfe. Quant à Salah Karkar qui s'était enfui en France, il fut écarté, et son groupe fut éparpillé entre ceux qui furent arrêtés, réduits en silence ou exilés. Fin décembre 1987, je fus gracié parmi d'autres par Ben Ali et quittai la prison. Pour information, je savais avant mon arrestation que Rached El Ghanouchi avait un groupe de fidèles infiltrés à partir des années 70 dans l'armée et la sécurité, et parmi eux, mon beau-frère Abdesalem Kamari. Un deuxième groupe était sous les ordres de mon autre beau-frère, Salah Karkar. Ces soldats étaient en apparence des civils intégrés dans la société, mais ils pouvaient à tout moment se transformer en combattants pour soulever les foules et occuper des postes clés. Les services secrets tunisiens étaient au courant, ainsi que Ben Ali, mais ils avaient plus d'informations sur la branche de Rached que sur celle de Salah. À son accession au pouvoir, Ben Ali eut pour priorité de dégommer les bourguibistes. Ensuite, il régla son compte à Salah Karkar en transformant mon témoignage de façon à blanchir El Ghanouchi et à mettre tous les crimes du MTI sur le dos de Salah. Après cela, il attendit 4 ans. Puis en 1992, il bannit les membres infiltrés de Rached El Ghanouchi, qui avaient participé au coup d'État avec lui, les accusant de préparer un nouveau renversement de pouvoir. Je sais que Salah Karkar n'était pas impliqué dans les actes terroristes de Sousse et de Monastir, ni dans les attaques à l'acide, ni dans l'attentat de Bab Souika en 1991, ni dans d'autres attaques moins divulguées. À mon avis, ces actes étaient ordonnés indirectement par des proches de Ghanouchi. En effet, les leaders islamistes pouvaient y prendre des initiatives pour ajouter à la confusion ambiante. Ils utilisaient alors des jeunes soumis et naïfs, comme ce fut le cas dans l'affaire de Bab Souika où Abdelghani et Hicham Benour, 2 de mes cousins, furent condamnés, l'un à 25 ans de prison ferme et l'autre à perpétuité. Ce n'étaient pas des membres actifs du MTI, mais de simples sympathisants qui voulaient brûler des documents. L'État tunisien profita de l'occasion pour éradiquer Ennahda sur son territoire. S'étant ainsi débarrassé de tous ses opposants,
Ben Ali devint en 1992 le maître absolu de la Tunisie. Rached El Ghannouchi avait saisi à l'avance le plan de Ben Ali. Il quitta la Tunisie pour l'Algérie en 1989, puis passa au Soudan après le coup d'État d'Omar el-Bachir. Il travailla avec Hassan el-Tourabi à diriger un mouvement islamiste soudanais. En 1990, il partit en Turquie chez Recep Tayyip Erdogan. Ayant obtenu en 1993 le statut de réfugié politique, il fit en sorte d'éliminer ses rivaux pour le contrôle d'Ennahda. Il organisa une réunion en Allemagne pour en exclure définitivement Salah Karkar. Cette décision fut ajournée suite à l'accord entre Charles Pasqua et Ben Ali de renvoyer les islamistes en Tunisie, où Salah Karkar risquait la peine de mort. Mais en 2002, la nouvelle tomba. Salah Karkar était exclu du mouvement islamiste. Il se retira de la vie politique en 2005 après une attaque cérébrale, et Ghannouchi resta le maître suprême. En 2005, les opposants à Ben Ali s'unirent sous la direction d'Ennahda pour travailler à sa chute depuis l'étranger. Personne n'aime parler de tout cela, mais ce récit permet peut-être de mieux comprendre ce qu'il s'est passé après 2011. L'incertitude. Le doute mène à la raison. Averroès, j'en arrive à un moment très important de ma vie. La période critique traversée entre 1987 et 2001. Mon arrestation dans les derniers jours du pouvoir de Bourguiba me perturba profondément. Je commençais à douter de tout. Bouleversé, livré à mon combat intérieur, sans repère et sans aide, je plongeais dans une véritable crise existentielle. Je n'aime pas le doute et ne m'enfuis pas devant les obstacles. À ma libération après l'arrivée au pouvoir de Ben Ali, je décidai donc de retourner en Syrie, quitte à y laisser ma vie, espérant trouver en Orient une réponse ou une vérité. Là, je me libérai totalement de l'islam orthodoxe et bannis une fois pour toutes l'islamisme de mon esprit jusqu'au tréfonds de moi. Cela m'amena à me tourner à mon retour en Occident vers l'islam mystique et le soufisme. Enfin, mes doutes envers les fondements de l'islam et mes méditations dans l'isolement d'un voyage mystique au Maroc me conduisirent à l'athéisme. L'incarcération. En mars 1987, la tension montait à Tunis. Il ne faisait pas bon traîner dans les rues. Des manifestations dirigées en sous-main par les forces islamistes éclataient régulièrement et s'achevaient dans la panique et dans les cris. Vision d'apocalypse, la police chargeait sans ménagement les colonnes humaines et embarquait des dizaines de personnes. Parallèlement, elle faisait irruption au domicile des islamistes suspects, fracassait tout et procédait à de nouvelles arrestations. Une odeur de sang et de guerre semblait flotter dans l'air. Le pays était au bord de la guerre civile. Le gouvernement redoutait que l'agitation ne gagne de toutes parts. Les forces islamistes terroristes fignolèrent dans l'ombre les ultimes préparatifs de la révolution, prenant position secrètement dans tous les points chauds du pays. Dans quelques mois, elles lancèrent les hostilités, et rien ne pourrait plus empêcher la vague de déferler dans les rues et de soulever le peuple. Le pays allait sombrer dans un bain de sang. Confronté à ce climat explosif, j'observais les choses avec fureur et compassion. J'éprouvais de la pitié pour mes frères à qui on avait promis monts et merveilles, qui découvriraient bientôt la dure réalité des faits et verraient de nombreux morts dans leurs familles. J'étais déchiré. Devais-je collaborer avec les autorités pour écarter le massacre qui s'annonçait? Devais-je m'immiscer in extremis dans la révolte populaire pour aider à tirer mon pays du désastre? En fait, la police avait un œil sur tout ce qui touchait de près ou de loin à l'islamisme. Les réunions qui se tenaient à l'Ariana étaient infiltrées par les taupes des services secrets tunisiens. La nuit du 12 mars, Rached El Ghannouchi fut arrêté et assigné à résidence. Mon beau-frère fut interrogé, puis relâché faute de preuves. Prudent, il entra dans la clandestinité avant de s'enfuir en France durant l'été suivant grâce à son frère, gendarme de son État, qui utilisa son véhicule de fonction pour le conduire jusqu'au bateau. La révolution islamique tunisienne avait perdu 2 de ses chefs. Après cet accroc, les rissalistes respectèrent leurs engagements et organisèrent la fuite des principaux dirigeants. C'est ainsi que Salah Karkar obtint le statut de réfugié politique à Paris. Néanmoins, ils retirèrent leur confiance au MTI, et la politique de grand banditisme du réseau fut réorientée vers l'Algérie. Là-bas, après la guerre civile qui avait opposé l'armée algérienne et les soldats clandestins islamistes, les forces islamistes se tairaient, attendant leur heure. Les cellules tunisiennes rescapées des rafles de Bourguiba y furent envoyées. Les agents islamistes recommencèrent à leur travail de fourmi dans l'optique de renverser le gouvernement algérien, de créer un État islamiste, puis de conquérir l'Afrique du Nord.
Cette mission fut confiée entre autres à Salah Karkar, malgré la distance. À Tunis, la tension entre le gouvernement et les forces islamistes ne cessait de monter. La situation comportait de gros risques pour chaque parti, compte tenu du nombre de taupes qui sévissaient un peu partout, émanant tant de la police que des islamistes, du MTI, de Salah Karkar et des rissalistes. Pour ma part, je continuais de mars à septembre 1987 à structurer un parti révolutionnaire pacifiste composé surtout de jeunes chiites tunisiens. Ma peur était étouffée par le poids de ma croyance en Allah. Certains tuent au nom du Seigneur, d'autres survivent grâce à lui. Mon ami Elias était mon plus fidèle allié. Il avait gardé ses fonctions au sein du réseau El Rissali et en utilisait les arcanes pour notre compte. Il ne manquait pas de truquer les rapports adressés à ses supérieurs et de faire remonter à Téhéran de fausses informations selon la technique du leurre inculquée par nos maîtres. Nous savions que le danger rôdait autour de nous, mais nous étions loin d'imaginer l'entrelacement pervers de forces en présence qui transformaient l'échiquier politique et militaire du pays en un invraisemblable jeu de Mikado. Agents à multiples casquettes, policiers véreux, profiteurs de tous ordres, délateurs professionnels, islamistes repentis, la situation était d'une grande complexité. Dans cet écheveau de rivalité, qui aurait pu s'y retrouver? Le 10 septembre, j'avais rendez-vous avec mon ami vers 16 heures. Cela faisait une bonne dizaine de minutes que j'attendais. Je guettais Elias, mais aussi un éventuel mauvais coup, car aux yeux des rissalistes, j'étais toujours un homme à abattre. Mon ami et moi avions établi une règle commune afin de garantir notre sécurité lors des rendez-vous. Si l'un de nous accusait un retard de plus de 20 minutes, l'autre devait rentrer chez lui et attendre un appel téléphonique durant les 2 heures suivantes. En cas de silence total, cela signifiait qu'une arrestation avait probablement eu lieu et qu'il fallait prendre la fuite. Au bout de 25 minutes, toujours pas d'Elias en vue. Je retournais chez moi et patientais les 2 heures convenues. Elias n'appela pas. Je devais me préparer à partir pour me cacher du côté de Gabès, plus au sud. Mais quelque chose d'étrange me retenait. J'avais beau me répéter que plus les minutes s'écoulaient, plus je me mettais en danger, rien n'y faisait. Entendant le crissement du portail, je regardais par la fenêtre. 3 voitures de police bouclèrent le passage. Les agents des forces de l'ordre encerclèrent la maison. C'était terminé. J'avais voulu affronter l'inconnu, j'étais pris. Bizarrement, les officiers de police ne semblaient pas pressés. Ils marchèrent d'un pas tranquille, comme s'il s'agissait d'une opération de routine. Rien à voir avec les rafles auxquelles j'avais assisté les jours précédents. Par la suite, j'appris que Salah Karkar, installé à Paris d'où il surveillait de près l'évolution de la situation politique en Tunisie, nous avait dénoncés comme de dangereux terroristes. Au fond, c'était de bonne guerre, puisque j'étais parvenu de mon côté à convaincre le milieu chiite que le MTI travaillait pour le compte d'un réseau terroriste international. Lorsque je déclinai mon identité, le policier qui m'interrogeait s'étonna de mon âge. « Si jeune, si ce n'est pas malheureux », marmonna-t-il. Mon père n'en croyait pas ses yeux. Il me regardait d'un air hagard. Lui qui s'était moqué de moi durant ma vie entière, il se rendait subitement compte que la vie de son fils avait pris un tour inattendu. Les années s'étaient dissoutes presque à son insu dans l'implacable sablier du temps. Spectateur passif jusqu'alors, il prenait soudain conscience que son enfant avait grandi sans lui, comme une herbe folle au milieu d'une friche. Il n'avait rien vu, trop égoïste pour s'intéresser à la vie d'autrui. Le destin le rattrapait en l'espace de quelques secondes pour lui jeter en pleine face le résultat de ses années d'absence. Dur réveil pour un père. La roue avait tourné, il était trop tard. Lors de la perquisition, on ne trouva aucune arme, aucun tract, pas le moindre indice. Seuls quelques ouvrages sur le parti Baath irakien furent confisqués au titre de pièces à conviction. Soulagé, j'allais jusqu'à faciliter le travail de la police. Mon calme était exemplaire. Cependant, visiblement, quelque chose clochait pour les policiers. « Êtes-vous vraiment un islamiste ?» insista celui qui m'avait interrogé. Pour le rassurer, je lui adressai un sourire. « Pensez ce que vous voulez, rétorquai-je. On aurait dit que je voulais braver la mort, repousser mes propres limites. » Au bout d'1 heure, je montai dans le car de police, où je trouvais Elias, le visage marqué par l'inquiétude. Nos rêves étaient définitivement envolés. Ma peur s'était aussi dissipée. Mais ce répit fut de courte durée. Assis devant le bureau du commissaire à l'hôtel de police El Wardia, je ne bronchais pas. En face, le commissaire me dévisageait sans rien dire. De longues minutes de silence passèrent, lourdes, inoubliables. Dans le couloir, j'entendais des éclats de voix, des cris.
L'agitation était à son comble. D'autres jeunes qui venaient d'être arrêtés subissaient des interrogatoires avec un sort différent. Dans ce genre de situation, un simple regard porté sur le prévenu, soutenu indéfiniment avec la même intensité, peut se révéler une torture d'une grande efficacité. Comment le représentant de la loi allait-il finalement réagir? Quel acte irrationnel et bestial couvait dans la tête de cet homme dont je ne savais rien, qui était peut-être capable du pire? Allait-il me rouer de coups, me laisser dans l'expectative des jours entiers? Devais-je rompre le silence? Je ne sais pas exactement combien de temps dura ce silence, mais je vis d'un seul coup mon passé défiler, à une telle allure que je fus pris de vertige. Enfin, le commissaire se décida à parler. « Êtes-vous fier de vous ?» « Pas spécialement. » Le commissaire se leva de sa chaise, alla refermer la porte du bureau derrière moi, puis il s'approcha dans mon dos et se mit à gronder. « Voici donc Mohamed Karim Labidi. Regardez-moi cette graine d'islamiste vêtue de cuir et coiffée comme Travolta. Je n'en crois pas mes yeux. Ah, quand on dit qu'il faut les traquer jusque dans les discothèques, on a bien raison. » Habitué à me fondre dans la foule pour ne pas me faire remarquer, j'arborais la tenue des jeunes de l'époque influencés par la mode rock. C'était devenu un réflexe. Dès que je m'installais dans un endroit, j'adoptais les habitudes des habitants. « Acceptez-vous de dire la vérité ?» reprit la voix menaçante. Je n'osais pas tourner la tête. « Tout est entre vos mains, je n'ai rien à dire de plus. » Alors, au gnouf, jeune homme. Lorsque j'entrai dans la cellule, une odeur de crasse abominable me prit à la gorge, comme si l'air n'avait pas été renouvelé depuis des mois. J'entendis un homme gémir en toussant. Il ouvrait la bouche, mais aucun mot n'en sortait. Je m'assis près de lui pour le réconforter. Jamais je ne saurais ce qu'il a tenté de me dire. « De l'eau, par pitié !» criaient des détenus dans les cellules voisines. C'est vrai qu'on étouffait. Le manque d'air et la poussière brûlaient les poumons. Quand je m'endormais, je me réveillais toutes les heures en sursaut, tellement qu'il me semblait que ma fin était proche. Je fus transféré peu après à la caserne Bouchoucha. Alors que des soldats m'emmenaient pour un interrogatoire, je vis d'autres soldats ramener Elias en sens inverse, l'air salement amoché. Lui et moi nous trouvions chacun de notre côté derrière les barreaux. Je cherchais à croiser son regard pour lui adresser un signe d'amitié, mais il était perdu dans un autre monde. J'eus l'impression que je ne le reverrais plus jamais. Dans la pièce où je fus conduit, 2 policiers commencèrent à me harceler. « Alors, petit salopard !» cria le sergent. « Tu veux faire la révolution? Tiens, prends ça !» Et il me lança son genou dans le ventre. Je baissai la tête. « Quoi, je t'ai fait mal? Alors qu'est-ce que tu en dis, salopard ?» Puis s'adressant à son collègue, « Tu crois que je lui ai fait mal? Je n'ai rien vu. Quand vas-tu vraiment t'occuper de ce chien? Je m'ennuie déjà. » « Tu as entendu, sale fauteur de troubles? Mon copain s'ennuie de te voir aussi muet qu'une carpe. » Et le policier se remit à me rouer de coups. Je roulais à terre, continuant de recevoir des coups de pied dans les reins. « Relève-toi, tu fais de la peine à ton seigneur. » Je me mis debout. Ma bouche saignait. Le policier me frotta vigoureusement les oreilles. « Tu entends mieux maintenant? »« Oui, monsieur. Je ne suis pas sûr. Tu vas comment on va te déboucher les oreilles. Après, mon ami aura sans doute envie de rigoler un peu avec toi. Tu sais, il faut nous comprendre. La vie dans la police, ce n'est pas toujours amusant. » Au bout d'1 heure de torture, je fus jeté dans une cellule, quasi évanoui. Je ne savais pas où je me trouvais, ni même si j'étais vivant. Quand je repris mes esprits, l'ensemble des prisonniers que contenait la cellule, une vingtaine, se tenaient autour de moi. « Ça va ?» dit l'un d'eux. « J'ai connu des jours meilleurs. Ils t'ont battu ?»« Oui, et comment ?» dis-je en me redressant comme je pouvais. « Tu n'es pas le seul. Je m'en doute. »« Tu es islamiste ou communiste ?» continua le prisonnier qui semblait être le chef. « Ni l'un ni l'autre. »« Tiens, alors, qu'est-ce que tu es? Pourquoi veux-tu le savoir? On est tous des détenus. Tu dois révéler ton identité, sinon aucun d'entre nous ne t'adressera la parole. Tu peux très bien être un espion au service du gouvernement. Dans ce cas, je joue mon rôle à merveille. Tu as vu ce qu'ils m'ont mis. C'est pas difficile de truquer les apparences. On a vu pire. Je suis chiite, et Salah Karkar est mon beau-frère. À ces mots, certains s'éloignèrent, tandis que d'autres, au contraire, se rapprochèrent de moi. En prononçant le nom de mon beau-frère, j'avais créé l'admiration, mais aussi la méfiance. Cette dualité dans les réactions des prisonniers illustrait les rivalités qui s'exerçaient dans le milieu islamiste tunisien. Dès le départ, les dés étaient pipés. Au fil des jours, après avoir vu de nombreux prisonniers torturés, je parvins à les réunir autour de moi et commençai à leur parler du conflit qui oppose les sunnites et les chiites.
Mon argumentation partait des origines de l'islam pour tenter d'expliquer la bêtise de certaines interprétations. J'insistais sur les notions de fraternité, de partage, qui étaient, répétais-je, le fondement même de la religion musulmane. Le peuple doit enterrer les haines du passé, construire un islam généreux par l'union retrouvée, sans quoi les musulmans resteront indéfiniment repliés sur eux-mêmes. Les prisonniers étaient reconvoqués tour à tour par les responsables de la caserne. Ils partaient le matin pour revenir le soir, humiliés et meurtris. Tous les matins, chacun redoutait d'entendre crier son nom à travers le soupirail de la cellule. Un mois s'écoula avant que je ne sois de nouveau entendu. Privé de visite, obligé de me laver avec le mince filet d'eau coulant d'un caoutchouc, sous-alimenté, je faisais peine à voir. Je fus déshabillé de la tête aux pieds à l'exception de mon caleçon, puis le garde m'obligea à me coucher sur le sol carrelé, menottes aux mains. Je restais dans cette position plusieurs heures. Chez les islamistes, le corps ne doit pas être montré. La pudeur est de mise. En me forçant à me mettre nu, les militaires pensaient m'humilier davantage. Cependant, moi, je m'en moquais. La nudité m'importait peu, à l'inverse des autres prisonniers. Quand j'entrais dans le bureau de l'inspecteur en chef, mes membres étaient tout ankylosés. « Avez-vous réfléchi ?» me demanda l'enquêteur. « Je n'ai fait que ça. Votre ami a tout avoué. Elias était donc vivant. Cette nouvelle me redonna espoir. Je n'ai pas l'intention de nier la vérité. Avez-vous travaillé pour les terroristes iraniens? Oui, mais j'ai quitté ce réseau avant mon retour en Tunisie. Pourquoi? Je ne crois plus en leurs idées. Je me suis trompé sur toute la ligne. Ce sont des assassins, ni plus ni moins. Pourtant, reprit l'enquêteur, vous avez continué par la suite de verser dans le terrorisme en créant votre propre parti révolutionnaire. C'est vrai, mais je n'avais pas l'intention de verser le sang de qui que ce soit. Ne jouez pas aux pacifistes effarouchés, s'emporta l'enquêteur. Vous aviez bien dans l'idée de renverser le gouvernement de Bourguiba? Que voulez-vous? Je suis plein de contradictions. Pensez-vous que l'heure soit à la plaisanterie? Non. Mais c'est vrai. Mais je n'avais pas l'intention de tuer qui que ce soit. Ce n'est pas ce que votre ami nous a dit. Qu'a-t-il avoué au juste? Si vous croyez que je vais vous le dire, sachez toutefois qu'il vous déteste. Me laisser croire que mon meilleur ami avait raconté sur moi les pires infamies, visait sans doute à me déstabiliser psychologiquement. C'était bien vu, dans le pur style de la torture morale. De fait, je me sentis trahi, mais ce sentiment ne dura qu'un court instant. J'en doute. Nous avons reçu un rapport sur vos activités, un rapport anonyme. Ah, Salah Karkar, fis-je en serrant les poings. Salah Karkar, voilà un sujet intéressant. Il est en fuite et moi je suis en prison. Ne trouvez-vous pas ça curieux? La justice n'est pas la même pour tout le monde. Vous insinuez que le gouvernement aurait passé des accords secrets avec votre beau-frère? Non, je constate seulement les faits. C'est toujours la même histoire. Les pauvres gens paient pour les grands chefs. Vous n'êtes pas là pour philosopher, mais pour dire la vérité. Voulez-vous collaborer avec nous? Reconnaître les faits. La brutalité est inutile, je vais dire ce que je sais. Nous allons pouvoir nous entendre. Désirez-vous quelque chose? Oui, une cigarette, et surtout dormir. Le lendemain, le garde vint me chercher, et je dus de nouveau m'allonger à moitié nu dans le couloir jouxtant la salle de l'enquêteur. Je passai la journée dans cette posture sans être interrogé. Ce traitement se répéta 3 jours d'affilée. Enfin, je fus entendu. Je livrai alors tout ce que je savais, tâchant toutefois de ne pas trop impliquer le MTI ni le gouvernement iranien, par esprit de solidarité à l'égard des partisans qui avaient été floués. On me demanda de jouer la taupe dans la prison, mais je refusai. Pour rien au monde je n'aurais accepté de nouveau la dépendance d'une autorité, même respectable. Désormais, je voulais être libre, indépendant, ne plus rien devoir à personne. Cette expérience douloureuse m'avait révélé la folie de mon crime. Mes actes avaient été d'autant plus absurdes que j'appréciais certains points de l'œuvre politique du président Bourguiba, notamment ceux qui concernaient les droits de la femme. Le mariage comme tentative de réinsertion. Très affaibli depuis plusieurs mois, Bourguiba n'avait plus la force de gouverner et manquait cruellement de lucidité. Les islamistes le sentaient depuis déjà longtemps. Malgré les rafles, il n'avait pas renoncé au projet de coup d'État prévu pour décembre. Les rues débordaient de manifestations, la police multipliait les arrestations, qui entraînaient de nouvelles manifestations. Le réseau El Rissali préparait avec soin son opération de son côté. De Paris, Salah Karkar surveillait la manœuvre. En tirait-il les rênes? On l'a dit. Finalement, l'histoire ne voulut pas que leur putsch réussisse. Zine El Abidine Ben Ali remplaça Bourguiba le 7 novembre. Il destitua le potentat d'une manière fort légale.
Déjà Premier ministre, il se substitua au président déficient par une sorte de coup d'État chic, en agitant la promesse d'élections libres. Ces dernières n'eurent jamais vraiment lieu. Certains prétendent que les services secrets américains avaient prévenu Ben Ali qu'une opération se tramait. Toujours est-il qu'il vissa la police et procéda à de nouvelles interpellations dans les milieux islamistes. Début novembre 1987, mes complices islamistes et moi passâmes devant le juge d'instruction Hassan Ben Fella. En montant les marches du palais de justice, symbole suprême de l'autorité de l'État, j'avais le cœur serré. « Voulez-vous un avocat ?» me demanda-t-on avant d'entrer en salle d'audience. « Non, répondis-je. »« Êtes-vous un membre du MTI ?» commença le juge. « Non. »« Avez-vous une relation d'ordre organisationnel avec Karkar ?»« Non. »« Avez-vous participé à l'entraînement des membres du MTI ?»« Non. »« Mais j'ai entraîné des partisans de Salah Karkar. » Ces partisans n'étaient-ils pas des membres du MTI? Non, ils dépendaient exclusivement de Karkar. Voulez-vous dire par là que votre beau-frère avait son propre réseau? Oui. L'entraînement des troupes armées du MTI avait-il lieu en Iran? Oui. L'objectif politique et militaire du MTI était-il bien de renverser le gouvernement de Bourguiba? Oui. Savez-vous manier les armes? Oui, la Kalachnikov. Et les bombes? Non, seulement la Kalachnikov. Malgré tous ces méfaits, et surtout grâce à votre collaboration, vous serez bientôt libre, continua le juge. La Tunisie vient de tourner une page de son histoire. Une nouvelle ère s'annonce. Sachez tirer les leçons de vos erreurs. Pratiquer la religion chiite ou sunnite n'est pas un crime, mais vouloir l'imposer aux autres par la force en cherchant à renverser le pouvoir est une atteinte à l'ordre public et à la sûreté de l'État. De tels actes seront punis très sévèrement à l'avenir. Ne l'oubliez jamais. Je hochai la tête en regardant le juge dans les yeux. De tels actes me paraissaient à présent de l'infantilisme criminel, et je savais que je ne m'y laisserais plus jamais prendre. Mais de nombreux obstacles allaient encore se trouver sur mon chemin. La prison où j'étais détenu comptait environ une centaine de prisonniers, tous islamistes. Mon père et une de mes sœurs me rendaient à présent visite régulièrement, m'apportant réconfort et nourriture. Je m'étais lié d'amitié avec un autre détenu, Mounir, auquel je confiai un jour que j'aimerais me marier à ma sortie de prison. Mais il faudrait que ce soit une femme indépendante, autonome, pour que je puisse me consacrer entièrement à la lutte contre le terrorisme islamiste. J'en connais une qui ressemble à ce portrait, me dit Mounir. Je te promets de te la présenter un jour. En réalité, après ces années de folie, j'aspirais à une vie rangée et calme. Je crois que je n'ai jamais été fait pour le mariage. C'était pour moi avant tout un moyen de s'intégrer. Le mariage étant dans la plupart des sociétés le plus fort modèle de référence sociale. Un homme marié est un homme normal, donc mieux à même d'être admis par son entourage. Ensuite, je pourrais envisager l'avenir d'un tout autre œil. Telle était alors mon ambition. Le 30 décembre 1987, je fus libéré. Arrivé chez moi, j'ai demandé au chauffeur de taxi de patienter un peu, le temps de chercher la somme pour régler la course. Celui-ci me répondit qu'il était un sympathisant islamiste, et donc un ami. Je n'avais rien à payer. L'accueil familial fut glacial. Samira, l'épouse de Salah Karkar, m'adressa à peine la parole. À ce que je compris, la rumeur courait que mon arrestation n'avait été qu'un prétexte pour me blanchir. La plupart de mes anciennes relations m'accusaient d'être un agent au service du gouvernement tunisien, ce qui était parfaitement faux. Après ma sortie de Bouchoucha, je fus cependant approché par l'inspecteur qui m'avait interrogé. Nous liâmes plus ample connaissance. Cet homme connaissait tout du MTI, parce qu'il en avait fait partie dans les années 70, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il représentait une menace pour le pays. Il s'était alors retourné contre eux en travaillant au service secret de l'État. Il luttait de pied ferme, sévèrement et sans répit contre les mouvements islamistes. Il me promit de m'aider à réintégrer la société et me proposa même de travailler avec la police. Bien sûr, je refusai, tout en promettant que si j'apprenais quelque chose touchant à la sécurité du pays, je préviendrais les autorités. Ensuite, je fus convoqué plusieurs fois au ministère de l'Intérieur pour lui parler, et nous restâmes en contact. Il m'aida à passer la période difficile après ma sortie de prison. Puis quand il vit qu'il n'y avait aucune chance pour que je travaille avec la police, il m'abandonna à mon destin. Je reçus bientôt un appel de mon beau-frère. « Traître, un jour ou l'autre, tu seras puni. » Puni, cela signifiait-il supprimé? Je lui raccrochai au nez. Bien que blessé dans mon amour-propre, je décidai de ne pas prêter attention à ces menaces. Malgré le risque de voir grossir la rumeur diffamatoire me concernant,
Je continuais de fréquenter Elias. Lors de nos rencontres, nous tentions de persuader les jeunes croyants de s'écarter des mouvements islamistes. Vous vous sacrifiez pour des individus dont le seul but est de satisfaire leurs ambitions personnelles, répétions-nous. Ils se fichent de votre travail. Ce sont des lâches. Souvenez-vous de ce que disait Karkar. Quoi qu'il arrive, jamais il ne quitterait la Tunisie. Pourtant, il avait été le premier à s'enfuir dès que la révolution avait échoué. Et El Tlili idem. Un jour, mon ami Mounir, rencontré en prison, m'invita à boire un café. « J'ai une surprise pour toi, me dit-il. Je t'ai obtenu un rendez-vous avec la fille dont je t'ai parlé. » Je filai au rendez-vous, paré de ma plus belle chemise. Quand je vis la jeune femme assise à côté de Mounir, je décidai à l'instant d'en faire ma promise. Je passai l'après-midi en sa compagnie. Le soir, je lui demandai de m'épouser. Cet empressement peut sembler curieux, mais j'avais besoin de compenser le manque affectif né du rejet de ma famille. Quelques jours plus tard, elle accepta la proposition de mariage. Le 28 mai 1988, nous célébrâmes notre union, puis nous nous installâmes à la maison de l'Ariana où mon père vivait seul. Mon mariage m'aida à me stabiliser et à faire fi des diffamations qui couraient encore à mon sujet. Bientôt, je trouvai un emploi d'agent commercial à l'Hôtel Africa situé avenue Bourguiba, au cœur de Tunis. Là, les premières semaines furent heureuses. Cependant, au bout de la période d'essai, mon employeur me réclama un extrait de casier judiciaire avant de m'engager définitivement. Alors que je commençais à me dire qu'une vie normale restait possible malgré mon passé, mes doutes reprirent le dessus. Les tortures endurées lors de mon arrestation avaient affecté mon équilibre psychique. Au fond, je me croyais encore coupable. Coupable envers mon pays et les miens, coupable envers le Seigneur, coupable d'avoir ourdi une insurrection qui aurait pu provoquer de nombreux morts. Je téléphonais plusieurs fois à mon contact au ministère pour trouver une solution à propos de ce maudit extrait judiciaire, mais il ne répondait pas ou me disait qu'il était occupé. Il trouvait chaque fois une excuse pour se défiler. Je ne voyais pas le bout de mes idées noires. Je traversais ce chemin de croix seul, sans l'aide de personne. Tout n'était qu'incertitude, tout ne tenait qu'à un fil. La société, c'est bien connu, ouvre difficilement ses portes aux anciens détenus, surtout ex-islamistes. Mon employeur réitéra sa demande. Je voulus gagner du temps, craignant que la production de cette pièce, sur laquelle figurait sûrement mon ancienne appartenance à l'islamisme, n'entraîne la perte de mon emploi. Je fis patienter mon patron durant 6 mois, puis celui-ci excédé me licencia. Je me retrouvais sans argent avec la responsabilité d'une famille. Cet échec me bouleversa, je me sentis rejeté. En désespoir de cause, je fis la demande de mon extrait de casier judiciaire, lequel, comble de l'ironie, était totalement vierge. Je vécus alors des moments très difficiles. Sans argent, bientôt père de famille, l'avenir bouché, entouré de gredins qui passaient leur temps à me calomnier. Mes jours s'écoulaient sous le poids du remords et de la culpabilité. Je cherchais Dieu partout, mais ne le trouvais nulle part. De plus, ma vie de couple m'ennuyait, comme je m'ennuyais de n'être rien, de ne prétendre à rien. Quelques mois plus tôt encore, j'appartenais à une grande famille, certes criminelle, mais qui me logeait et me prenait totalement en charge. Si j'étais resté, je serais à coup sûr devenu millionnaire. J'aurais fait partie des dignitaires rissalistes avec tous les privilèges attachés à cette caste. On m'aurait respecté, on se serait empressé de me demander conseil. À 40 ans, je serais devenu un patriarche adulé. Comme tout cela me paraissait loin à présent. Loin, pas tant que ça. La fatigue psychologique, contre-coup de mes années de lavage de cerveau à Téhéran, de suspicion et d'humiliation m'égarait. Un jour, mes nerfs lâchèrent. Tel un héroïnomane trop longtemps privé de paradis artificiel, je songeais sérieusement à replonger. Pour redevenir quelqu'un, pour retrouver le statut politique qui m'était attribué, pour renouer avec l'excitation du danger, pour ne plus être un fauve solitaire traqué. Je décidai de renouer avec El Rissali. De nombreux exemples montrent la complexité du syndrome de la violence, combien il est difficile de se guérir de ce mal qui fonctionne comme une intoxication, au même titre qu'une drogue. Une partie de moi restait consciente que c'était une hérésie. Je repartais vers l'enfer du terrorisme, cette fois en connaissance de cause. Alors que j'avais réussi à quitter cette secte sanglante, je m'apprêtais à me jeter de nouveau dans la gueule du loup. Cherchant à me donner bonne conscience, je me rabattis sur le prétexte suivant. Les dirigeants rissalistes avaient-ils connaissance du comportement laxiste des responsables de leur base? Peut-être pas, après tout. En tout cas, je devais absolument vérifier ce point. Bien que cette décision puisse paraître incohérente à ceux qui veulent bien suivre ce récit, il convient de préciser que je n'avais guère d'autre choix.
Vivre relevait pour moi du casse-tête chinois. J'étais rejeté de partout. Mon avenir était bouché. De plus, les rissalistes ne m'avaient certainement pas oublié. Ils ordonneraient bientôt mon exécution, si ce n'était pas déjà fait. Au moins, en allant à leur rencontre, je conservais une chance de me racheter. En Syrie, dans les griffes d'El Rissali. Peu de temps après, je récupérais mon nouveau passeport et quittais immédiatement la Tunisie en direction de la Syrie, défiant la mort, que ce soit sous la forme d'un coup de poignard dans le dos ou d'une balle de revolver dans la tête. J'atterris à Damas. Je traversai la ville pour rejoindre le quartier El Saïda Zeynab, où habitait El Cheikh Abou Mustapha, un religieux qui avait été mon professeur à l'école LKM et que j'appréciais pour ses qualités de cœur. Je ne doutais pas un seul instant de sa générosité. En effet, celui-ci me reçut à bras ouverts. Il ne semblait pas être au courant du contentieux qui existait entre le réseau et moi, ou du moins, il n'en dit rien. Âgé de 40 ans, portant l'habit religieux, Abou Mustapha était un pacifiste chiite de grande renommée. Il appartenait au réseau mais ne connaissait pas ses activités crapuleuses, chacun faisant en sorte de lui cacher la vérité. Pour Abou Mustapha, El Rissali était un mouvement religieux charitable. En fait, il était comme beaucoup l'objet d'une vaste manipulation de la part des rissalistes, qui utilisaient son pacifisme comme faire-valoir. Dans certains milieux, le réseau se targuait de compter parmi ses membres cette honorable personnalité. Je téléphonai à mon épouse pour la rassurer. Puis, ayant pris mes marques, je repiquai au jeu. Je me remis au bout d'une semaine aux études religieuses dans la nouvelle école du Grand Maghreb, sous la direction d'un des plus grands savants chiites, El Saïd El-Tab Taba'i, un Syrien d'origine irakienne. Le sérum de la seringue intégriste coulait de nouveau dans mes veines. Les dirigeants rissalistes allaient être rapidement informés de ma présence sur leur fief. Dès lors, de quelle façon viendraient-ils à ma rencontre? Aurais-je le cran de leur exprimer le fond de ma pensée? En tout cas, je les attendais de pied ferme. Au fil des jours, je reprenais espoir. La vie à l'école se présentait sous de bons auspices. J'étais nourri, blanchi. Abou Mustapha m'autorisa à faire venir mon épouse, qui avait mis au monde une petite fille 3 avril 1989. Quand elle arriva à l'aéroport, je lui offris un tchador pour qu'elle se couvre la tête et passe inaperçue dans la foule, puis j'embrassai mon enfant. Grâce à l'aide financière d'Abou Mustapha, nous louâmes un appartement où nous vécûmes chichement mais heureux. Je fis baptiser ma fille par mon professeur El-Tab Taba'i dans le mausolée Zeynab dont j'empruntai le nom pour le donner à la petite. Lors de la cérémonie, le savant religieux déposa dans la bouche de mon enfant un peu de terre d'El Hussein, fils d'Ali, versa de l'eau sur sa tête puis lut quelques versets coraniques. Bref, j'étais serein. Je me reprochais même ma piètre attitude à l'égard des rissalistes. Je pensais m'être trompé sur leur compte, pauvre de moi. Ma naïveté, qui m'avait parfois sauvé de la folie, m'avait cette fois totalement fourvoyé. Comment pouvais-je espérer changer le comportement de ces monstres sanguinaires? Mon ambition ressemblait à une crucifixion. Un matin que je me rendais à l'école, j'assistais à un spectacle singulier. Il n'y avait pas âme qui vive dehors. Le vent sifflait au milieu des rues, soulevant la poussière des trottoirs. Le silence pesait de toutes parts, et la lumière jetait sur les murs une lueur étrange. Cette atmosphère annonçait-elle le retour de Dieu sur Terre? Une guerre atomique venait-elle d'être déclenchée? Je me figeai un moment, puis, pris de panique, me mis à courir vers mon appartement. Je frappai à la porte de mon voisin de palier. L'homme apparut, le visage en larmes. « Que se passe-t-il » demandai-je, le ventre noué. « L'imam Khomeini est mort. Je me rendis au mausolée où El-Tab Taba'i avait baptisé ma fille quelques jours plus tôt. Les gens pleuraient, se lamentaient, certains s'évanouissaient. Tous les cœurs semblaient s'être rejoints dans un esprit de communion solennelle. À mon tour, je fondis en larmes. Le deuil se prolongea la semaine entière. Les écoles, les bureaux, les administrations étaient toutes portes closes. Les drapeaux noirs étaient mis en berne partout. La Syrie se comportait totalement comme une petite sœur de l'Iran. Peu de temps après, Abou Mustapha m'informa de l'arrivée à Damas d'une délégation du réseau formée par Mohamed Fawzi et El Cheikh Ahmed, le frère d'Hassan El Safar, et l'appréhension revint s'emparer de moi. L'approche du réseau fut lente. Ils commencèrent par m'adresser des messages sibyllins. « Cher Karim, la Tunisie vous a-t-elle été profitable ?» Quelques jours plus tard, on me dit « Nous pensons bien à vous. » Puis une autre fois « La mort n'est qu'un passage. » Et le lendemain « Que cache le sourire d'un homme blessé ?» Comment devais-je interpréter ces petits mots d'amour? Après quelques jours de ce régime, le silence revint.
Le réseau ne me donna plus aucun signe de vie pendant plus d'une semaine. Les rissalistes jouaient avec mes nerfs. La partie ne faisait que débuter. Enfin, mon dernier tuteur secret à l'école LKM et l'un des responsables de la nouvelle école du Grand Maghreb, El Maghribi Jamal, un Marocain qui me détestait, me fit savoir par un intermédiaire que j'allais être entendu. Je choisis de plaider coupable. Je rédigeai un rapport dans lequel je reconnaissais tous les torts dont on m'accusait. En guise de conclusion, je demandais la constitution à l'école LKM d'un tribunal formé de l'ensemble des dirigeants rissalistes, avec pour juge suprême Hedi El Moudarissi. Je viendrai devant cette cour présenter ma défense. En fait, je cherchais à créer un événement exceptionnel susceptible de faire ensuite jurisprudence pour mes compagnons. J'espérais pouvoir dévoiler lors de cette réunion plénière les coups bas et les exactions dont j'avais été le témoin, de manière à susciter une confrontation interne. Je voulais en quelque sorte provoquer un coup d'État au royaume des spécialistes du genre. Sur le papier, l'opération ne manquait pas d'astuce, beau contre-pied en effet. Mais encore une fois, ma naïveté me trahissait. Comme c'était prévisible, les dirigeants refusèrent de se plier à une telle procédure. Pire, le frère d'Hassan El Safar me rapporta les propos suivants. Hedi El Moudarissi n'a aucune confiance en vous. Dès les premiers jours de votre arrivée ici, il vous a considéré comme un traître. Il a ordonné votre exécution. C'est une chance pour vous si cet ordre n'a pas encore été suivi des faits. Un autre me dit, si vous voulez être jugé, cela aura lieu en comité restreint, et votre juge sera El Sheikh Ahmed. Alors, dans ce cas, je demande à être exclu du réseau définitivement. Pour l'instant, j'étais bien vivant, mais dans quel état? Car dès lors, mon épouse et moi sentîmes 100 fois les flammes de l'enfer nous atteindre. La nuit, on venait frapper à notre porte pour nous réveiller. Je me levais, personne. Cela se reproduisait plusieurs fois. Puis cette persécution cessa pour laisser place à une autre du même registre, mais plus vicieuse. Nous entendions des gens marcher sur le toit de l'appartement, pousser des gémissements lugubres, faire toutes sortes de bruits étranges, comme s'il s'agissait d'une messe noire. Mon épouse était épouvantée, notre bébé ne dormait plus. Plus tard, nous reçûmes des menaces de mort transmises par de tierces personnes. Comme je résistais, le téléphone fut coupé, puis l'eau et l'électricité, l'immeuble étant la propriété du réseau. Mon épouse et moi nous retrouvâmes à la rue, sans aucune ressource. En ultime recours, je sollicitai un entretien avec Hassan El Safar, mais j'appris que celui-ci ne voulait rien savoir et qu'il avait déjà donné ses ordres me concernant. J'interpellai une fois de plus les rissalistes. Mon épouse et ma fille sont innocentes, donnez-leur à manger. Vous pouvez tous mourir de faim. En quelques jours, nous sombrâmes définitivement dans la misère. Notre couple tomba dans une déchéance totale, obligé de mendier près du mausolée El Saïda Zeynab. Nous avions faim et soif. Nous vivions dans la crasse au milieu des pleurs de notre bébé. En plus du dénuement, la peur nous tenaillait. Je veillais jour et nuit pour tenter de repérer dans la foule celui qui viendrait nous égorger. Nous vécûmes l'horreur. Jamais je n'aurais imaginé à quel point la peur peut réduire un être à l'état de larve implorante. Ma gorge était perpétuellement nouée, mes jambes flageolantes, mon pouls tantôt ralenti, tantôt battant à toute vitesse. Le harcèlement des rissalistes prenait chaque fois de nouvelles formes. De soi-disant protecteurs nous donnèrent de la nourriture. Avariés, on allumait des pétards en pleine nuit à 2 pas de notre bébé. On nous injuriait, nous jetait des projectiles à la figure. Je devins si maigre que je pouvais à peine marcher. Mon épouse et ma fille pleuraient à longueur de journée. Leurs cris me rentraient dans le cerveau comme des aiguilles incandescentes. Elles allaient mourir devant mes yeux. Terrible supplice. Je me sentais si coupable. Et toujours ces pleurs qui me déchirèrent le cœur, me martelaient l'âme et me rappelaient mes torts. Pourquoi la mort ne se décidait-elle pas à venir me chercher? Que cesse enfin ce calvaire? Je cherchais à vendre la poussette de mon enfant. Avec l'argent récolté, je pourrais acheter 2 billets de bus et rejoindre Istanbul. Un passant m'offrit 100 livres pour la poussette, soit 8 fois moins que sa valeur. Je refusais de brader le seul semblant de confort qu'il restait à mon épouse et à ma fille. Heureusement, contrairement aux Saoudiens, les habitants irakiens se montrèrent généreux. Des femmes du quartier, bien que misérables, réunirent 500 livres qu'elles donnèrent à mon épouse sans contrepartie. Nous allions pouvoir partir, échapper à la mort. Malheureusement, le mauvais sort s'acharnait. L'agence de voyage ne disposait d'aucun billet avant 1 semaine. Or, le lendemain, je reçus le message suivant. Nous vous laissons 48 heures pour quitter la Syrie, sinon vous serez éliminés. Je n'en dis rien à mon épouse, mais cette fois, la fin approchait. Autour, la foule bougeait mollement, les mères promenèrent leurs enfants, la vie continuait. Sans nous.
Il faut prier, me dis-je en regardant vers le ciel. C'est alors que les visages de ma famille revinrent à mon souvenir. Comme j'avais été bête de partir. Il ne restait plus qu'une chose à faire. Je me levai et dis à mon épouse de me suivre. Comme un somnambule, je blottis ma petite Zéneb dans mes bras et me dirigeai vers le bureau des Nations Unies, décidé à raconter mon histoire et à demander secours. « Désolé, monsieur, nous nous occupons exclusivement des Palestiniens et des Libanais », me rétorqua le fonctionnaire. « Alors, que puis-je faire ?» demandai-je, révolté. « Demandez à rencontrer le responsable des droits de l'homme à l'ambassade de France. » Nous nous rendîmes à l'ambassade de France, où nous fûmes accueillis avec chaleur. Le haut fonctionnaire prit ma confession très au sérieux et proposa finalement de rapatrier ma famille en Tunisie. En attendant, il nous offrit le gîte. C'est ainsi que nous avons pu échapper à la mort. Au cœur du monde arabe, un Français nous a tendu la main. Le 23 juillet 1989, alors que ma femme attendait quelques jours de plus à Damas un volume direct pour Tunis, je débarquai à Paris. À l'aéroport, 2 policiers me réceptionnèrent et m'emmenèrent dans un hôtel non loin de la Tour Eiffel. « Avez-vous des informations importantes à nous livrer en matière de terrorisme ?» me demanda l'un d'eux. « Oui. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Reprenez des forces, nous vous contacterons dans quelques jours. Laissez-vous pousser la barbe pour éviter qu'on ne vous reconnaisse. Attendez un peu avant de prendre contact avec votre famille. Ne leur dites pas que nous sommes intervenus. Vous pouvez raconter que vous êtes rentré de Syrie par la voie terrestre. Le jour de la fête de l'Aïd, je sonnais chez ma mère qui venait d'emménager dans une maison à Bagnolet. Quelle surprise pour maman. Quelle surprise aussi pour Salah Karkar et Samira, qui se trouvaient présents ce jour-là. Mon beau-frère en eut le souffle coupé. Et oui, j'étais toujours vivant. Et la lutte ne faisait que commencer. Au cours des jours suivants, je retrouvais le dialogue avec ma sœur. Après l'arrivée de Salah Karkar en France, Samira s'était installée avec les enfants à Aubonne, près de Paris. Bien qu'elle soit toujours avec son mari et qu'elle les rejoint avec leurs 6 enfants, elle prenait timidement conscience de certaines réalités. Elle avait fini par quitter l'islam après une surdose d'islamisme. À présent, elle n'aspirait qu'à une chose, ne plus entendre parler d'islam orthodoxe ni de politique. Elle poursuivait sa quête de la vérité individuellement, sans plus recourir à quelque dogme abétissant que ce soit. Quand j'eus recouvré mes forces, je me rendis chez Abou Ahmed, celui qui m'avait recruté. « Karim, mon frère !» s'écria-t-il. Je fus moins tendre. « Veux-tu transmettre un message de ma part au réseau ? Bien sûr, mais... » Karim Labidi déclare la guerre aux rissalistes. « Oublie-les et commence une nouvelle vie. » Comment pourrais-je oublier ceux qui ont détruit ma vie et qui détruisent également l'avenir de milliers de jeunes? Ils sont nombreux, Karim. Toi, tu es seul. Un seul homme peut renverser une armée entière si Allah est avec lui. Mais Allah est aussi avec eux. Qu'est-ce que tu racontes? Si ces monstres sont promis au paradis, alors je préfère de loin rejoindre le diable et l'enfer, plutôt que de me retrouver à leur côté. Ils ont laissé ma femme et mon enfant mourir de faim sous mes yeux, et ils se prétendent musulmans. C'est à vous dégoûter de l'islam. Je vidai mon cœur avec rage, les yeux exorbités. Jamais je n'avais connu une telle colère. Mon ami ne savait pas comment me calmer. N'ayant pas suivi le même chemin que moi, il ne pouvait pas comprendre. « C'est vrai, ils ont très mal agi », rétorqua Abou Ahmed. « Mais l'erreur est humaine. Ce ne sont pas des humains, ce sont des démons. Écoute, il s'agit d'un malentendu, je peux encore arranger les choses. J'aimerais te réconcilier avec eux. Laisse-moi faire. C'est hors de question, le mal est irréparable. » Abou Ahmed dut se rendre à l'évidence. J'avais enfin et définitivement rejoint l'autre rive. Il dut cesser de me rencontrer sous la pression des rissalistes, car il déménagea peu de temps après. Et depuis ce jour, on ne s'est jamais revu. Je confessai aux fonctionnaires du renseignement français tout ce que je savais du réseau El Rissali, y compris le plan de destruction que ces terroristes fanatiques avaient préparé pour les années 1999 à 2011, et dont j'avais eu connaissance peu avant mon incarcération en 1987. Pour que le lecteur puisse mesurer toute l'horreur qui plane au-dessus de nos têtes si nous continuons à nous voiler la face. En voici le résumé. Pendant le mois du Ramadan 1999, le réseau annoncerait officiellement à l'élite religieuse le retour imminent de l'imam El-Mehdi. La marche vers la révolution internationale serait minutieusement organisée. La Russie tomberait dans la débâcle, laissant aux États-Unis le rôle de grand maître de la planète. Le convoiement des armes vers les USA et les pays européens se renouvellerait, notamment à travers les frontières franco-espagnoles, franco-allemandes et les pays scandinaves.
De 1999 à 2004, le réseau envisageait d'affaiblir la plupart des pays arabo-islamiques et de semer le désordre, la peur et la division en Occident. Il soutiendrait discrètement les partis d'extrême droite et néo-nazis, tout comme les nationalismes basques, corses et irlandais, afin de précipiter la guerre civile. Le plan prévoyait également de faire circuler dans les pays occidentaux des quantités conséquentes de drogue dure, dans le but de détruire la cellule familiale. Ainsi, les politiques seraient débordés de toutes parts, et les communautés musulmanes auraient le champ libre pour organiser la révolte. Une grande vague d'attentats aurait lieu. Désordre, fatwas, tombèrent dans les banlieues et ailleurs, et les jeunes musulmans déracinés à qui les fous de Dieu auraient promis le paradis commettraient de continuels assassinats. On mettrait en place divers modes d'action terroriste, notamment à l'arme blanche. Les dates clés de ce plan, dont certaines ont fait l'objet d'une révision depuis, étaient les suivantes. Entre 1992 et 1999, déclencher un éventuel changement en Iran et assurer l'affaiblissement du plus grand nombre possible de pays arabo-islamiques, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, la Libye, le Maroc, l'Afghanistan, les 5 pays islamiques russes, le Yémen et le Pakistan, l'Irak et la nouvelle révolution interne en Iran. De 1999 à 2011, pratiquer une politique d'alliance entre tous les pays islamiques, tandis que la déstabilisation de l'Occident se poursuivrait par des frappes internes et externes. En 2011, la guerre contre les Occidentaux serait officiellement déclarée. C'est à ce moment-là que surgiraient ceux qui préparent le retour de l'imam El-Mehdi pour unir les masses populaires. Il conduirait les hostilités durant plusieurs années, jusqu'à parvenir à dominer la terre entière. Tout cela ne faisait que précéder la réincarnation, El-Rija, des 11 autres imams infaillibles vers l'an 2299. J'expliquais le plus clairement possible aux policiers français en quoi la menace que cette secte terroriste faisait planer sur la France et l'Europe restait plus que jamais présente. Je ne craignis pas de leur exprimer le fond de ma pensée, à savoir qu'il ne fallait pas traiter les islamistes en religieux, mais en purs criminels. Mais ceux-ci répondirent que, faute de preuves, ils ne pouvaient pas envisager d'arrêter ces malfaiteurs avant qu'ils agissent. Ce qui m'apparut comme un aveu d'impuissance. Ils me suggérèrent de jouer les taupes pour eux contre rémunération dans les réseaux du terrorisme international. Je refusai. Je l'ai dit, je ne voulais plus dépendre de quiconque. Toutefois, j'acceptais de collaborer avec les services secrets français et leur fournis de multiples informations. Je fus également en contact avec les policiers belges, lesquels semblèrent prendre mon récit très au sérieux. Je lui indiquai les centres culturels et les bases secrètes des islamistes, ainsi que les noms de leurs responsables. Je repris aussi à ce moment-là la rédaction de ma confession commencée pendant mon incarcération, afin que mon expérience ne disparaisse pas avec moi. Durant l'année où je séjournais à Paris, j'employais tous mes moments de loisir à écrire. J'étais dominé par le besoin de coucher tout cela sur le papier. C'était plus fort que moi. Il fallait que cela sorte, que cela apparaisse au grand jour, que je m'en débarrasse. Retour aux origines et quête spirituelle. Mon épouse avait souhaité rester vivre à Tunis. Alors que je me trouvais toujours à Paris, elle mit au monde un garçon qui fut nommé Oussem. À l'âge de 24 ans, il était temps que je revienne à la réalité des hommes pour construire quelque chose de solide. Je décidai alors de faire table rase du passé et de repartir de zéro. Je rassemblai le manuscrit où j'avais couché en arabe le récit de mon corps à corps avec l'islamisme, et je le confiai à Samia, ma 5e sœur, qui poursuivait à Paris des études de sociologie et d'économie sociale et politique. Elle accepta de le traduire en français et de s'occuper de le publier sous son nom à elle. Comme elle avait besoin d'un expert à qui s'adresser si nécessaire, je lui donnai le contact de l'inspecteur de Bouchoucha, dont j'appréciais l'étendue des connaissances et le sérieux en matière de lutte contre les courants islamistes. Au cours du mois d'août 1990, je gagnai l'Espagne pour rejoindre Tunis par le Maroc et l'Algérie. En Espagne, je fis la connaissance d'un Marocain avec lequel commença une belle et prometteuse amitié. Mon nouvel ami m'invita à Meknès. Je m'y attardai quelque temps, profitant du soleil et de la douceur de vivre, enfin détendu. Après cette parenthèse reposante, je rentrai en train en Tunisie. En voyageant par la voie ferroviaire, j'avais pu observer la situation catastrophique qui sévissait en Algérie. À Tunis, je retrouvais la dure réalité. Les services secrets tunisiens n'avaient pas confiance en moi depuis que j'étais retourné en Syrie. J'étais tout le temps observé et convoqué au ministère de l'Intérieur pour des interpellations de routine. Cette situation m'insupportait.
L'été suivant, alors que la guerre du Golfe battait son plein, je décidai de tourner le dos aux maléfices de l'islam politique et de partir en périple à travers les pays amazighes. Cette sorte de fuite loin des complications du monde dura plusieurs mois. Je longeai la Tunisie vers le sud de la Libye, puis je traversai l'Algérie et le Maroc jusqu'au sud, avant de revenir sur mes pas vers le nord du Maroc et de regagner la Tunisie par le nord de l'Algérie. Je fis ce voyage avec les moyens de transport locaux et à pied, presque sans argent, comme un vagabond, mais infiniment riche de ma liberté de mouvement. En rentrant à Tunis, j'habitais pendant quelques mois chez ma belle-mère, puis je trouvai à louer un petit appartement où je comptais reprendre une vie normale. Cependant, je me sentais en danger en Tunisie. Chaque fois qu'on arrêtait un islamiste, on me demandait si je le connaissais et ce que je savais de lui. Parfois, on m'arrêtait juste pour me demander une information. En plus de cela, je craignais toujours une éventuelle vengeance islamiste, soit de la part du réseau, soit de la part des fidèles de mon beau-frère. L'idée grandissait en moi de refaire ma vie dans un endroit où personne ne me connaîtrait. Je choisis le Maroc et décidai de partir m'installer à Agadir. Ce que je fis dès mon réveil le 27 janvier 1992, sans même réfléchir, en montant dans le premier train. Je rejoignis Annaba, au nord-est de l'Algérie, d'où je gagnerais le Maroc par la route. Quand mon bus quitta Annaba le 29 janvier, j'entendis à la radio que le président Boudiaf venait d'être assassiné alors qu'il prononçait un discours à Annaba même. Tous les voyageurs étaient atterrés, et moi peut-être plus encore. Secrètement, j'avais l'impression que l'horreur s'attachait à mes pas. C'était pour moi le signe que je devais faire le silence à l'intérieur de moi, me libérer définitivement de mes démons, avancer en spiritualité pour retrouver la paix et le goût de Dieu suivant la voie du soufisme. Le trajet dura plusieurs semaines, en passant par plusieurs villes marocaines. Arrivé à Marrakech, j'avais dépensé toutes mes économies, il ne me restait plus que mes affaires. Je fus obligé de les vendre pour acheter le billet de bus vers Agadir. J'y arrivai de nuit, sans rien d'autre que les vêtements que je portais. Les mois qui suivirent furent misérables. Sans argent, sans travail, j'errais dans les rues d'Agadir, ne survivant que grâce à l'aumône des passants. Je restai sur cette situation plusieurs mois. La vie pour moi était devenue sans importance. Je vivais au jour le jour avec les clochards et les abandonnés, traqués par les habitants et la police. Au plus profond de cet effacement initiatique, je connus ce que veut dire être seul, sans rien à attendre en ce monde qu'une révélation venue du ciel. Cependant, au cours de mes visions oniriques, prenait forme une vaste réflexion sur la question de Dieu. Dieu dans l'absolu, et non plus le Dieu que les musulmans nomment Allah. Je finis par me retrancher dans l'arrière-pays, principalement à Inesgan, Ditchira, Pergola, les banlieues d'Agadir. La région d'Agadir, dans le sud-ouest marocain, est pauvre et agricole. Elle abrite essentiellement une population amazigue au caractère peu amène. En non-amazigue ne peut pas y exercer une activité lucrative. Cependant, un jour à Inesgan, petite ville mitoyenne d'Agadir dans la vallée du Souss, un homme sur un marché me proposa de travailler avec lui dans le commerce des fruits et légumes. Notre complicité se renforçant davantage, nous décidâmes de monter une société dans le négoce de gros. L'affaire se mit en place début 1993. Mon nouvel ami se chargeait des relations commerciales tandis que je tenais la comptabilité et réglais les problèmes administratifs. À partir de là, je pus entreprendre la rédaction de mes expériences spirituelles. Je rencontrai un jeune homme originaire de la ville de Taroudan, avec qui je me liai d'amitié. Les traits fins, sveltes, les yeux clairs, l'esprit ouvert. Ce jeune homme devint plus qu'un ami, un confident prêt à tout pour m'aider et m'accompagner dans ma quête. Grâce à cette rencontre, je découvrais petit à petit la vallée du Souss, sa beauté et ses hommes. Mon ami me fit connaître de pieux soufites qui vivaient dans les montagnes et dans les régions reculées. Je pus les côtoyer, et j'appris beaucoup d'eux sur la vie et sur leur vision du monde. Ce fut une expérience très riche qui dura presque 4 ans et qui me libéra de la prison des idées reçues et héritées. Durant ces 4 années, je me consacrai à ma quête spirituelle, mes activités commerciales représentant simplement une couverture et un moyen de vivre. Ma soif de parfaire mes connaissances spirituelles ne cessait de croître. Je voulais percer les mystères maintenus hors de portée du commun des mortels. Je cherchais à prendre contact avec chaque personne que je savais ou croyais avoir un savoir spirituel dans la région. Au point que j'abordais dans les marchés les vieux bizarres qui officiaient comme guérisseurs ou faiseurs de miracles, même les vendeurs de plantes médicinales. Je cherchais à apprendre leur savoir. Parfois, je leur proposais de me prendre comme élève. Parfois même, j'acceptais d'être un simple serviteur sous leur direction.
J'ai ainsi beaucoup appris dans ce domaine très secret de la magie dont est empreinte la tradition populaire. Et bien sûr, j'achetais tout ce que je trouvais comme livres anciens ou récents parlant de soufisme et de mystique. J'écrivais d'arrache-pied, vivant chichement, me nourrissant peu, bercé par le calme. Peu à peu se profilèrent dans mon esprit les bases d'une œuvre qui dépassait le cadre de la confession. Je me lançais dans l'élaboration d'un essai partant non pas des textes sacrés mais de la théorie des nombres. Ainsi, je mis au point un système mathématique déterminant l'existence ou non de la nature divine. Ce qui peut paraître pour le moins fantaisiste hors contexte, reposait sur une stricte déduction de mon expérience. Dans ma 30e année, je me libérais progressivement de l'ensemble des contraintes qui m'avaient entravé dans mon évolution personnelle. Je devins allergique à l'ensemble des religions, sectes ou formations politiques de quelque bord que ce soit. Je n'avais plus qu'une idée, devenir moi-même et rien d'autre. Prenant conscience qu'il était temps de normaliser une situation dont la précarité n'était plus tenable, je pris la décision de m'installer définitivement au Maroc. Pour cela, il me fallait obtenir ma carte de résident. En novembre 1996, je me rendis donc à Rabat au consulat tunisien, afin de demander le renouvellement de mon passeport. « Avez-vous votre carte de résident ?» m'interrogea le fonctionnaire tunisien. « Bien sûr que non. Dans ce cas, je ne peux pas renouveler votre passeport. Mais c'est absurde. Vous savez bien que je ne peux pas obtenir de carte de séjour sans un passeport valide. Désolé, mais la loi est ainsi faite. Soyez compréhensif, continuai-je. Écoutez, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Je vais en parler à mon supérieur. Repassez me voir d'ici quelques jours. » Je quittai le consulat avec une indicible inquiétude. Depuis que j'étais arrivé au Maroc, je n'avais pas parlé de mon passé à quiconque. Je vivais comme une personne normale, un simple musulman sans passé islamiste. J'étais connu comme une sorte de mystique, et beaucoup me demandèrent conseil. Subitement, le souvenir de mes déboires dans l'islamisme terroriste ressurgissait. Les anciens traumatismes étaient loin d'être effacés, et leurs lames brûlantes revenaient de me titiller les nerfs. L'État tunisien chercherait-il de nouvelles accusations contre moi? Pris de panique, je me présentai au poste de police d'Inesgan sans trop chercher à comprendre pourquoi. Le commissaire me reçut, tout souriant et plein de bienveillance. « Votre situation n'est pas simple, dit-il. Mais rassurez-vous, je suis prêt à vous aider. Vraiment? Vous travaillez au Maroc depuis plusieurs années maintenant. Vous avez un travail et ne gênez personne. On doit pouvoir obtenir une dérogation et vous donner une carte de résident dans un délai raisonnable. J'en parle à ma direction dès demain. Au consulat, on m'a dit la même chose. Vous voyez, le problème va être vite réglé. » Je quittai le poste de police tout aussi mal à l'aise. En retrouvant le calme éphémère de ma demeure, je réfléchis longuement. J'avais un ami qui possédait beaucoup de relations et un travail bien rémunéré dans une société. Je lui rendais beaucoup de services, et il faisait de même. Mais il ignorait tout de mon passé. Je ne lui jamais parlé que de mon expérience professionnelle avec mes amis à Mazigs. Je me persuadai que je devais tout lui raconter pour avoir son avis. J'allai le voir, l'inviter à déjeuner et lui dis que j'avais besoin de lui parler. Il accepta sans hésiter de m'écouter. Nous partageâmes le repas de midi. Aimablement comme en plaisantant, je commençai à lui raconter mon passé. Mon ami était estomaqué, c'est le moins que l'on puisse dire. À la fin, je sentis qu'il avait peur de moi sans vouloir le montrer. Il me conseilla de tout dire à la police. Depuis, je ne l'ai jamais revu. Le 5 décembre 1996, je fus invité au commissariat, où le commissaire m'accueillit avec force jovialité. « La direction m'a donné ordre de vous traiter avec soin. N'avais-je pas raison d'être optimiste ? » Sans doute. Sans pouvoir me l'expliquer, je me sentais mal. Il y avait dans la voix de cet homme une intonation perverse, comme si l'ami à qui j'avais révélé mon passé était venu le voir la veille pour tout lui raconter. Ce qui a effectivement dû se passer. Je commençais à regretter de m'être fourré dans les pattes de la police locale et de m'être livré à mon ami. Mais comment faire autrement? J'avais absolument besoin de ma carte de résident pour régulariser ma situation. Le mercredi 20 décembre, tout se précipita. Alors que j'étais chez moi tranquille à Pergola, j'entendis des coups contre la porte. Je n'eus pas le temps de réagir que 2 policiers faisaient irruption dans la pièce, se jetèrent sur moi et me passèrent les menottes. « De quel droit faites-vous cela ?» criai-je. « Taisez-vous, sale traître !» Les policiers fouillèrent la maison et confisquèrent mes manuscrits, et tout ce qui leur parut de quelque valeur, argent et autres. Puis ils me firent monter dans une grande voiture. On m'avait bandé les yeux pour que je ne voie pas la route, je savais juste que nous avions pris la direction de Rabat.
La violence avec laquelle j'avais été arrêté me faisait craindre le pire. Cette fois, je risquais d'y passer pour de bon. Le véhicule roula durant environ 3/4 d'heure avant qu'on ne s'arrête. Quand on me fit descendre de la voiture, je sentis l'odeur de la mer. L'endroit était calme, on entendait le chant des oiseaux et le ruissellement de jets d'eau. Où me trouvais-je? Les policiers me dirigeaient en me poussant dans le dos, je trébuchais. Aussitôt, je reçus des coups de pied dans les reins. « Allez, avance, vermine !» Je me relevai et marchais à tâtons de peur de perdre de nouveau l'équilibre. Nous entrâmes à l'intérieur d'un bâtiment. J'eus l'impression de longer d'interminables couloirs. Je montai un escalier. Une porte grinça. « Entre là-dedans !» me cria-t-on. Je fis quelques pas dans ce qui semblait être une chambre. Les policiers me firent d'abord m'asseoir sur un lit avant de m'attacher à une chaise. Puis plus rien. Seulement le silence, un silence pesant qui sentait la mort. Dehors, il n'y avait aucun bruit sinon le clapotis d'une fontaine ou d'un arrosoir automatique. De toute évidence, j'étais séquestré dans une imposante résidence. Ficelé, les yeux bandés, je restai plus d'une demi-heure dans la même position, le cœur battant, la chemise trempée de sueur, redoutant le coup de matraque qui allait venir. Après cette effroyable attente, la porte se rouvrit. Un homme s'approcha. Cherchant sans doute à m'impressionner plus encore, il commença par me gifler. « Qui es-tu? Pour qui travailles-tu » ? « Je ne travaille pour personne. Je suis un honnête travailleur qui désire s'établir dans votre pays. »« Menteur !» cria l'inconnu en me donnant un coup de poing dans le ventre. Son haleine dégageait une forte odeur d'alcool. Mon Dieu, cet homme était complètement saoul. Il avait perdu la raison, il allait me tuer. « Alors, tu avoues qu'on en finisse ?» hurla mon tortionnaire en me tirant les cheveux à hauteur de la tempe. « J'ai dit la vérité, » gémis-je. « Tu continues de mentir. Pourri. Nous avons vérifié tes déclarations. Tu es un espion au service du gouvernement tunisien. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'ai appartenu à un réseau terroriste international basé en Iran. Mais je me suis rendu compte que je m'étais trompé. Je l'ai quitté. Depuis, j'essaie de refaire ma vie. Je ne dépends de personne et je tiens à rester libre. Et pourquoi alors as-tu fui la Tunisie? Ma vie était en danger là-bas. Les terroristes islamistes veulent ma peau. Il fallait que je me cache quelque part pour repartir de zéro. Mon bourreau se mit à me rouer de coups de plus belle. Puis un autre homme qui ne s'était pas manifesté jusqu'alors se mit à me torturer à son tour. Tout en me menaçant de me brûler avec son mégot de cigarette, il me frappait toujours du plat de la main, à l'évidence pour laisser moins de traces. Véritable professionnel de l'interrogatoire musclé, il associait avec une rigueur féroce la violence physique à la persécution psychologique. Les deux hommes sortirent de la pièce avant de revenir un peu plus tard m'interroger de nouveau. Cela dut se répéter une vingtaine de fois. Les yeux bandés, les mains et les pieds menottés. Je souffrais le martyre. Je passais la nuit à me tordre de douleur. Le lendemain, l'homme à la laine chargé d'alcool continua de m'interroger. « Le patron ne croit pas à ton histoire, dit-il. Le Maroc ne peut accepter des athées de ton espèce. Ben Ali est à mettre dans le même sac. Nous savons qu'il ne respecte pas le jeûne du Ramadan. D'ailleurs, tous les responsables politiques de ton pays sont des chiens, des vendus, des mécréants. Tu es un espion envoyé par le gouvernement de Ben Ali pour traquer les islamistes tunisiens réfugiés politiques chez nous. Vas-tu enfin avouer? C'est faux. Si j'étais l'espion que vous dites, pourquoi aurais-je pris le risque de contacter la police marocaine? Pour mieux nous infiltrer. Tu me prends pour un idiot ou quoi? Les écrits que nous avons trouvés chez toi sont sans équivoque. Tu veux falsifier la religion. Tu es un ennemi de l'islam comme Ben Ali et sa clique. Si tu étais un islamiste tunisien, on t'aurait donné tes papiers de résident. Je vous dis que je ne suis pas un espion. Et, Dieu merci, je ne suis plus un islamiste. Je te fais une proposition honnête. Tu acceptes de travailler pour le Maroc et je te donne tes papiers immédiatement. Hors de question. Je suis un homme libre, je vous le répète. Je ne travaille pour personne. Je préférerais mourir. Ah. Avant de mourir, tu vas connaître l'enfer, crois-moi. Injurié, torturé, je tombais au bout de 3 semaines de ce régime dans un début de coma. Lorsque je revins à moi, mon corps souffrait de partout. Je sentais mon visage défiguré, mon œil gonflé, du sang séché sur ma bouche. La lumière du jour m'aveugla. On m'avait retiré mon bandeau. Peu à peu, je découvris les murs de ma prison, bien différentes de ce que j'avais connu jusque-là. Je me trouvais dans une chambre luxueuse. En face, sur une table recouverte d'une nappe brodée, trônait un plateau de nourriture. De la fenêtre ouverte montaient des parfums de fleurs ainsi que l'odeur de la mer. Que s'était-il passé? Pourquoi ce changement de traitement? M'appuyant sur le bord du lit, je me redressai péniblement.
Devant moi se tenait un homme affublé d'un masque, comme ces marionnettes qui ont fait le succès des émissions satiriques de la télévision française. À côté, un individu au visage lunaire était assis dans un fauteuil, habillé d'un costume religieux traditionnel. Je distinguais dans le fond de la chambre un troisième individu habillé en costume de ville. « Alors, vous avez repris des forces ?» demanda l'homme masqué. Je ne répondis pas. Sa voix était la même que celle de mon bourreau des jours précédents, celui que l'alcoolique appelait Sidna, le patron. Mais qui étaient les deux autres personnages? Le religieux se redressa lentement et s'approcha du lit. De ses yeux jaillissait un éclat puissant. « Je suis spécialiste des questions religieuses, jeune homme, et l'autre personne est un psychiatre. Vous me prenez pour un fou ?» fis-je avec effort. « Êtes-vous l'auteur des manuscrits que nous avons trouvés chez vous à Pergola ?» demanda le religieux. « Oui. De quelle source proviennent ces écrits ? » « Uniquement de moi. »« Je ne vous crois pas. Ces écrits sont beaucoup trop savants pour quelqu'un de votre âge. Si je vous dévoile réellement leur source, vous n'allez pas me croire. »« Au Maroc, nous prenons très au sérieux les phénomènes surnaturels, » répondit le religieux. « Parlez franchement. Je reçois ces idées des sages que je rencontre, j'apprends d'eux ce qu'ils savent. Après, selon ce que j'ai compris, je donne libre cours à ma plume. » À ces mots, le religieux écarquilla les yeux et se tut. « Avez-vous des questions à lui poser ?» dit l'homme masqué en s'adressant au psychiatre qui n'avait pas bougé du fond de la chambre. « Non, aucune, » répondit ce dernier. Comme il s'apprête à quitter la cellule, je remarquai sur les mains de l'homme masqué des taches de dépigmentation. J'ai compris plus tard qu'il s'agissait d'Idriss El-Basri, le ministre de l'Intérieur du roi Hassan II en personne. Changement de tactique. Après cet échange, je fus mieux traité. On me donnait ce que je désirais tout en me séquestrant dans ma chambre. De la fenêtre, je voyais un immense jardin s'étendant à perte de vue. Seul un homme richissime pouvait entretenir une telle propriété. Les 4 jours suivants, l'homme masqué poursuivit son interrogatoire. Cette fois, mon récit sur mon passé islamiste en Iran fut pris très au sérieux. « Connaissez-vous ces hommes ?» me demanda-t-il en me tendant plusieurs clichés. « Oui, quelques-uns. Celui-là, c'est Saïd Mouzahab, le responsable rissaliste de Madrid. Celui-ci, Cheikh Atif, est le frère de celui-là, Cheikh Jamel, responsable du Maroc. À première vue, les photos semblaient avoir été prises peu de temps auparavant, hormis celles de Cheikh Jamel. Une dizaine de jours plus tard, bandeau noir sur les yeux, je fus conduite au commissariat central de Rabat. Enfermé dans une cellule, dormant à même le sol, je replongeais dans la misère de l'incarcération pendant plus de 2 semaines. Je subissais le même sort que les sans-papiers dont je partageais la cellule. Pour les autorités marocaines, je devais être traité comme un clandestin afin de ne pas éveiller les soupçons. Le mercredi 8 janvier 1997, le commissaire me fit appeler dans son bureau et me dit que j'allais être renvoyé à Tunis. Je serais escorté à Agadir afin de récupérer mes biens personnels. Ensuite, j'embarquerai à Casablanca. Le jeudi 9 janvier 1997, 2 policiers me sortirent de ma cellule et me mirent à les menottes. On m'avait dit que j'allais pouvoir récupérer mes affaires, mais ce n'était qu'un mensonge. Je me retrouvai à l'aéroport où je fus transmis à des policiers qui me firent embarquer après des procédures de routine dans un avion, direction la Mauritanie. L'avion s'arrêta quelques heures à Nouakchott, puis reprit son volume vers la Tunisie. J'arrivai à Tunis dans la nuit du 9 au 10 janvier 1997, sans rien d'autre que le jean que je portais à mon arrestation, ma chemise déchirée et une unique sandale en plastique au pied droit. Mais l'essentiel, c'était que j'étais sain et sauf. J'étais chez moi, et la vie pouvait reprendre ses droits. Je ne pouvais guère imaginer après cela connaître un nouveau grand malheur dans ma vie. Retour aux réalités du monde moderne. Qu'étaient devenus mes parents? Après tant d'années de disputes, de séparations et de fausses retrouvailles, ils avaient fini par se remarier, chacun conservant néanmoins son indépendance. Mon père avait passé une période en France auprès de ma mère, mais il n'avait pas pu supporter la vie parisienne. Il vivait à l'Ariana. Quant à ma mère, elle vivait toujours en France dans sa maison de Bagnolet. Après m'être installé chez mon père et avoir repris des forces, je pus voir mes enfants, qui venaient périodiquement à la maison. Mon épouse avait donné naissance après mon départ à notre 3e enfant, un garçon appelé Mehdi Hedi qui avait à présent 4 ans. D'un commun accord, nous lançâmes une procédure de divorce que nous obtînmes au bout de quelques mois. L'ensemble de la famille s'était progressivement mais sûrement détaché de l'islamisme. La prise de conscience avait gagné les esprits après cette triste expérience qui avait malmené chacun de nous.
Tout œuvrait plus ou moins à faire échouer l'irrésistible ascension de l'islam politique. Le 1er septembre 1997, la première édition de mon livre, traduite en français et signée par ma sœur Samia, apparut dans les librairies sous le titre « Karim, mon frère ex-intégriste et terroriste ». Pour ne rien cacher, je ne le lus pas à sa sortie, car je n'avais pas envie de replonger dans ses souvenirs. Je faisais confiance à Samia. Malgré cela, j'étais mécontent du titre. Je lui dis que ce titre n'était pas bon, car je n'avais été ni intégriste ni terroriste. Seulement un islamiste convaincu que l'islam est le seul bon modèle de vie. Ma sœur m'assura que ça n'avait pas d'importance, que c'était juste pour faire vendre. Ce témoignage vécu de l'intérieur d'une famille et d'une secte chiite islamiste issue de l'internationale islamiste était une première. Malgré la sortie de l'affaire Yann Piat qui avait secoué la maison d'édition et mobilisé les esprits pendant un certain temps, le livre fit son chemin dans les milieux islamistes qui traquaient toute information dans ce domaine. Peu avant l'expiration du délai de prescription permettant de porter plainte pour diffamation, Salah Karkar attaqua le livre et l'éditeur Flammarion depuis son lieu de résidence surveillé à Digne-les-Bains. Je dus me déplacer en France pour témoigner au tribunal. Après avoir perdu ce procès en première instance, nous finîmes par l'emporter en appel et en cassation. Je recommençais à sentir que j'existais. Comme dans mon enfance, lors des premiers jours où cela m'était arrivé, j'avançais très vite dans mes observations pour rattraper le temps perdu. Je me rendis compte à quel point l'opinion en Europe était gangrénée par l'islamisme. Certes, je savais que les sectes islamistes se faisaient fort de détruire la liberté et la démocratie en Occident, et qu'on voyait tous les jours la liberté se restreindre en Europe par peur des attentats organisés pour terroriser la population. Cette réalité, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. On a vu comment les partis politiques islamistes ont fui vers l'Europe, y ont grandi et y ont endoctriné les jeunes issus de l'immigration. Les terroristes islamistes utilisaient clairement l'Europe comme une plateforme de propagande. Mais cela m'atterrait de voir le résultat se concrétiser. Dans les années 90, l'utilisation d'Internet comme moyen d'expression commençait. La liberté d'expression fit alors un bond en avant, la censure étant devenue pratiquement impossible avec l'apparition des proxys, de l'anonymat et de 1000 façons d'exprimer son avis sans être reconnu ni poursuivi. J'eus moi-même mon premier ordinateur en 1997 et découvris alors un monde virtuel infini. En ce temps-là, quelques blogs et forums commençaient discrètement à critiquer l'islamisme. Cela entraîna sans tarder une formidable levée de boucliers. Pendant des années, le débat fut violent sur la question du droit de critiquer l'islam. Les islamistes accusaient de tous les maux la minorité qui tenait pour la libre critique, racisme, intolérance, etc. Derrière eux, les musulmans modérés protestaient contre une critique ouverte de l'islam et de ses symboles, et la gauche européenne déplorait sous couvert d'humanisme que cette critique touche la sensibilité d'une communauté religieuse. Ce débat, pour la forme, prit fin après les attentats du 11 septembre 2001. Là, tout le monde fut d'accord pour dire que l'application de l'islam selon le Coran, les hadiths et la Sunna était un crime contre l'humanité. Cela lança sur le net et dans les médias une vague de critiques de l'islam sans précédent, laquelle déboucha sur qu'on appelle l'islamophobie, pour désigner la peur de l'islam et de ses idées criminelles. Cette criminalisation mettait l'islamophobie sur un pied d'égalité avec l'antisémitisme. Ce fut le prétexte que les islamistes brandirent pour refuser toute critique. Depuis, toute personne qui critique l'islam est taxée d'islamophobe. Il faut savoir que traiter quelqu'un d'islamophobe revient selon le Coran à le menacer de mort. En effet, il y est dit clairement que celui qui combat Allah et son prophète, ici sous la forme de critique, sa punition est la mort. Voici la sourate 5, Al-Maïda, la table servie, verset 33. La récompense de ceux qui font la guerre à Allah et à son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Il faut donc prendre au sérieux cette accusation et criminaliser celui qui traite autrui d'islamophobe, car c'est une menace de mort indirecte. En ce temps-là, je disais, je suis islamophobe et fier de l'être. C'est une position honorable et humaine. J'expliquais dans un article qu'il faut être islamophobe, car l'islam est une idéologie meurtrière qui débouche sur des crimes contre l'humanité. Cependant, en me retournant sur les presque 20 ans que je combats l'islam et l'islamisme, je me fais aujourd'hui la réflexion que le succès de cette idéologie criminelle
n'est pas due uniquement à ses acteurs. Ceux qui sont censés la combattre en sont en partie responsables. Premièrement, les musulmans modérés dénoncent les critiques sur l'islam, mais rarement ses crimes. Ils se posent en accusateurs mais ne font pas d'autocritique. Or, on peut constater que, jusqu'à ce jour, les textes sacrés de l'islam ne sont pas expurgés de leur passage criminel. Deuxièmement, la gauche européenne affiche des objectifs humanitaires et prétend défendre les musulmans. C'est faux. Le discours qu'elle présente pour les défendre vise insidieusement à maintenir ces peuples dans la dépendance. Elle considère les musulmans comme des assistés sociaux et des assistés politiques. Elle leur dénie le droit élémentaire d'exercer leur propre autocritique. Ce sont pour elle des mineurs intellectuellement. Ainsi, elle fait montre d'un racisme sournois envers eux et les maintient dans la barbarie. Troisièmement, d'autres instances, sous couvert d'humanisme ou pour des raisons personnelles, perturbent le débat et créent la discorde au lieu d'unir leurs efforts pour repousser le danger. Parmi eux, les ex-musulmans qui laissent leurs proches en proie à la soumission et au fanatisme, les considérant comme des ignorants incapables de réfléchir par eux-mêmes et d'évoluer. Ces trois groupes, loin de participer à un vrai travail pour la liberté et le respect de l'homme, se rendent complices des islamistes au lieu de faire le maximum pour limiter leur action. Ils doivent prouver à l'humanité qu'ils ne se rendent pas complices des crimes contre l'humanité commis sous leurs yeux. Ils ont une obligation de moyens sinon de résultats. À eux de prouver qu'ils mettent en œuvre ces moyens. Qui est humain et civilisé et qui respecte l'autre quand nous appelons un musulman à regarder en face la réalité morbide de l'islam? Nous le faisons par fraternité, par estime et par respect pour ses facultés de discernement, afin qu'il connaisse la vérité et puisse exercer sa liberté par rapport à l'islam. Pas comme tous ces pseudo-humanistes qui le traitent en handicapé mental. Aujourd'hui, la critique de l'islam rencontre l'indifférence des musulmans, car beaucoup d'entre eux ne se sentent pas concernés. Pour eux, l'islam qu'ils pratiquent n'est pas celui que l'on critique. En effet, la religion qu'ils pratiquent est un succédané de l'islam véritable. Malgré cela, ils font partie de l'Oumma. Ils protègent cette Oumma et, plus grave, ils sont source de propagande et constituent une importante réserve de personnes, d'argent et de moyens pour l'offensive islamiste. Cela doit cesser. Ils doivent choisir ou bien faire partie de l'Oumma, ou bien séparer leurs croyances personnelles des sources de l'islam. Ils peuvent avoir leur Dieu à eux, mais ils doivent savoir que l'islam de Mahomet, du Coran, de la Sunna et des hadiths est une histoire dépassée et détestable. Un danger planétaire pour notre temps. Tout musulman passif doit prendre conscience qu'il alimente l'islamisme et participe de façon indirecte aux crimes contre l'humanité à travers les conduites suivantes. Premièrement, le voile. Le port du voile islamique est d'abord un soutien indirect de l'islamisme, une sorte de publicité gratuite pour revendiquer la soumission de la femme, le fait qu'elle est un sous-humain sous l'autorité du mâle. Chacun est libre de porter une tenue traditionnelle ou non, mais pas le voile islamique, qui comporte une connotation sexiste. La femme qui le porte revendique son adhésion à ce qu'affirme l'islam. Que la femme est le mal et source du mal, qu'elle n'est pas respectable et donc légitimement méprisée par l'homme. Le port de ce voile doit être interdit dans les pays civilisés, car il pérennise la situation d'infériorité des femmes. Toute femme qui le porte participe au crime fait contre celle-ci. Deuxièmement, la circoncision et l'excision. La circoncision masculine et l'excision féminine ont, on le sait, des effets désastreux sur le plan physique mais aussi psychique. Ces pratiques constituent un non-respect du droit de l'enfant et une violation de son corps. Toute mutilation envers un enfant doit être interdite dans les pays civilisés, et toute personne bravant cette interdiction participe à cette ingérence et à ce crime contre l'enfance. Ceux qui souhaitent se faire circoncire doivent le faire en connaissance de cause, à leur majorité. Troisièmement, la viande halal. Toute personne qui est en faveur de la viande halal en achète ou l'autorise, participe d'une part au non-respect des animaux et d'autre part à financer la montée de l'islamisme dans le monde. Car si l'on y regarde bien, les réseaux de distribution de viande halal, surtout en Europe, cachent des islamistes purs et durs qui utilisent l'argent pour financer la dérive islamiste. Il faut donc évidemment boycotter la viande halal. Quatrièmement, la double nationalité. Un musulman ne peut pas s'intégrer s'il est partagé entre deux cultures et deux pays. Prendre la nationalité d'un pays, c'est adhérer à sa culture, à ses valeurs et à ses principes. Par conséquent, le musulman doit choisir une seule et unique nation. Si un Nord-Africain souhaite conserver sa nationalité d'origine,
Cela ne l'empêche pas d'obtenir une carte de séjour et de vivre en Europe sans pour autant être européen. Tout musulman qui revendique la double nationalité doit nier son appartenance à la nation musulmane et respecter les valeurs de son nouveau pays. Il ne doit en aucune circonstance imposer ses pratiques religieuses. Comment accepter qu'une personne porte la nationalité française si elle ne reconnaît pas elle-même les valeurs françaises? Cinquièmement, l'interdiction de l'apostasie. On sait que des milliers d'ex-musulmans cachent leur apostasie à leurs parents, qui sont pourtant des musulmans dits modérés. Je pose la question, si ces parents sont modérés, pourquoi refusent-ils l'apostasie de leurs fils, filles, frères et autres? S'ils ne l'acceptent pas, cela veut dire qu'ils suivent l'islam qui punit les apostats. Ils ne sont donc pas du tout modérés. Il faut que les lois criminalisent toute personne qui refuse l'apostasie ou insulte les apostats, comme le font les lois antiracistes. Il faut protéger les apostats de leurs familles intolérantes et même parfois criminelles envers eux. Sixièmement, l'interdiction de critiquer l'islam. Ceux qui s'opposent à ce qu'on critique dans les médias, l'islam, le Coran, les hadiths ou la vie de Mahomet, concèdent être contre le fait de critiquer n'importe quelle religion ou idéologie, ce dont ils ne se privent pourtant pas. Cette hypocrisie crève les yeux. Il faut admettre au contraire que toute injonction peut être examinée et débattue. Nous revendiquons en particulier le droit de dénoncer des textes qui appellent à la haine, à la guerre et au meurtre, de proclamer qu'ils contiennent des idées rétrogrades et de classer le Coran comme un livre nocif pour l'humanité. Septièmement, l'impunité de l'activisme dans les mosquées. Les mosquées sont des lieux de propagande, de recrutement de futurs islamistes et même de criminels. Ces lieux de culte qui fabriquent des bombes doivent être rigoureusement contrôlés et placés sous la surveillance des autorités étatiques, y compris les personnes qui les fréquentent, les discours qui y sont dispensés, et les rentrées d'argent, souvent utilisées pour l'islamisation. Ces lieux doivent être limités et déclarés à la municipalité. Les mosquées illégales doivent être fermées. Huitièmement, les agences de Hadj. Les agences de Hadj et d'Umrah vers les lieux saints musulmans sont des organes de blanchiment d'argent et de propagation de l'islam. Toute personne qui passe par ces agences participe de façon indirecte au financement de l'islamisme. Par conséquent, ces agences doivent être surveillées, contrôlées et limitées par l'État. Neuvièmement, l'aumône. Le don d'argent est obligatoire dans l'islam. En principe, pour diriger le surplus de richesse vers les plus nécessiteux. En fait, que ce soit le 1/10 annuel sunnite, le 20 centième chiite ou l'aumône de la fin du ramadan, tout l'argent collecté est utilisé pour construire des mosquées et propager l'islamisme. Toute personne qui donne de l'argent, même de bonne foi, participe à la propagation de l'islamisme et de ses crimes contre l'humanité. Cette vaste arnaque doit être dénoncée et interdite. Dixièmement, l'identité musulmane. Revendiquer qu'on est musulman et qu'on appartient à l'Oumma signifie que l'on adhère aux valeurs de l'islam et aux lois criminelles apportées par l'islam. C'est se définir par défaut comme l'ennemi de la civilisation, de l'évolution et de la science. Pour ne pas participer à ce déni désastreux, nous devons concéder que les lois islamiques sont dépassées, que le Coran n'est qu'un simple livre d'histoire, et choisir notre propre croyance loin des lois criminelles instigées par l'islam orthodoxe. En définitive, toute personne défendant ces 10 pratiques participe à l'islamisation, c'est-à-dire à la destruction des valeurs humanistes, que celui qui souhaite l'évolution et le progrès renonce à ces pratiques et il sera le bienvenu dans une société civilisée. Quant à celui qui souhaite suivre l'islam orthodoxe, qu'il aille dans un pays où cet islam est appliqué et qu'il ne vienne pas l'imposer aux autres. Nous retrouverons alors un destin national dont nous pourrons être fiers en tant que Tunisiens, Marocains, Algériens, Français ou autres. Je crois que c'est suffisamment clair. Le but des islamistes est d'appliquer la loi d'Allah par n'importe quel moyen. Terrorisme physique et intellectuel, méthode légale et illégale. Ils sont susceptibles d'utiliser aussi les principes humanistes pour détruire les acquis humanistes. Il est urgent de limiter l'islamisation de la jeunesse qui profite de ces acquis en Europe et de la mobiliser contre l'ingérence islamiste prête à les détruire. Objectivement, tout le monde est impliqué d'une façon ou d'une autre. Nous participons tous directement ou indirectement à la propagation de ce fléau et nous en sommes responsables à divers degrés selon la logique de « qui sème le vent récolte la tempête ». Les États-Unis d'Amérique se positionnent aujourd'hui comme leaders contre le terrorisme, mais ils étaient les premiers à financer et héberger des personnalités et des groupes terroristes islamiques. Quand ceux-ci étaient une arme contre l'ex-URSS, l'Europe se dit libre et démocrate,
mais elle a hébergé des personnalités politiques islamiques condamnées dans leur pays pour les crimes qu'ils avaient commis contre le peuple. En leur offrant le droit d'asile, elle leur a permis de se déplacer et de parler en toute liberté au nom des droits de l'homme. Le résultat parle de lui-même. La plupart des autres pays se comportent en spectateurs passifs, comme des gens qui regarderaient brûler la maison de leurs voisins, sans rien faire tant que le feu n'atteint pas la leur. L'intérêt personnel est leur mot d'ordre. Ils oublient que dans le monde d'aujourd'hui, ils peuvent être touchés sans qu'on s'en prenne directement à eux. Aucun pays n'est plus isolé. Le moindre événement a des conséquences sur la terre entière. Les pays musulmans se croient encore au temps de Mohammed. Ils vivent avec le Coran et les hadiths. L'islam gouverne tous les faits et gestes. Les magnats des pays du Golfe financent des écoles coraniques et des associations soi-disant humanitaires dans les pays de l'ex-URSS, en Afghanistan, au Pakistan, en Malaisie, en Indonésie. Prétexte à investir dans le développement économique. Ils ne font pas cela pour Dieu, mais pour avoir une armée à leur ordre grâce au lavage de cerveau de jeunes assistés. Parmi les pays arabes, ceux du Golfe sont les chefs de file. Le personnel politique soutenu par les USA maintient le peuple dans l'ignorance en lui délivrant une éducation basée sur l'islam wahhabite, l'une des sectes de l'islam le plus salafiste. Tant qu'un arabe n'est pas touché, il se moque du malheur du monde. Certains pays vivent sous des dictatures terrifiantes, comme la Syrie. D'autres connaissent une liberté contrôlée. Craignant que les islamistes ne s'emparent du pouvoir, ils ne permettent à personne de s'exprimer. Ils croient contrôler les choses en créant un ministère des affaires religieuses et en passant l'appel à la prière à la télé. En fait, ils font ce que veulent les islamistes, qui ne les considèrent pas pour autant comme légitimes. Ils se montrent incapables d'instaurer un dialogue constructif, d'où la déchirure que vivent ces pays. Les riches du monde arabo-musulman financent les terroristes, soit par peur, soit pour se faire pardonner leurs péchés. On leur laisse croire que Dieu leur pardonnera tout s'ils agissent de la sorte. Les riches du reste du monde se grisent de biens de consommation, préférant oublier que tout peut être détruit lors d'un attentat. Les libres penseurs du monde occidental, majoritairement individualistes, soutiennent rarement leurs confrères des pays arabo-musulmans, ne serait-ce que moralement. Ces derniers sont la bête noire de la société. Si leur gouvernement ne leur interdit pas de s'exprimer, les islamistes s'en chargent avec les fatwas. Ils finissent, soit par se taire, soit par se cacher, soit par être tués. La population mondiale sans culture islamique gobe le discours manipulateur des islamistes. Les peuples du monde arabo-musulman vivent dans la misère, connaissent l'oppression et croupissent dans l'ignorance. Ils sont forcés de se transformer en soldats d'Allah pour accéder à la nourriture, à l'estime de soi et au paradis. Les derniers responsables sont les associations humanitaires et les médias, presse, radio, TV, qui soutiennent des islamistes en publiant leurs livres, les mettant sur le devant de la scène et en faisant des personnalités médiatiques. Les attentats terroristes ont eux aussi droit à la plus large publicité. En revanche, les libres penseurs du monde arabo-musulman sont à peu près ignorés. Il s'avère que le terrorisme se nourrit de nos faiblesses et que chacun a sa part de responsabilité dans ce que nous subissons aujourd'hui. La mutation populiste parallèle à la vague terroriste est favorisée par les aléas de la politique internationale, et derrière elle par les grandes puissances qui mettent à profit la conjoncture pour servir leurs intérêts propres. Tout cela participe de l'insécurité mondiale, mais il n'est pas trop tard pour corriger nos erreurs. En toute conscience du danger, tout État doit optimiser son appareil législatif, et toute personne physique ou morale doit contribuer à la prise de conscience générale. C'est la responsabilité de chacun. De l'abandon de l'idée de Dieu à l'athéisme. Je peux dire que, à mon retour du Maroc, j'avais quitté l'islam. Je ne croyais plus au Dieu de l'islam. Je n'étais plus soufi. J'avais décidé au terme d'une mûre réflexion de ne plus croire qu'en mon propre Dieu, celui qui résidait au plus profond de moi. À présent, au fil des mois, mes yeux se dessillaient. Je découvrais progressivement l'ampleur de la supercherie que l'on nomme religion et que l'on impose au nom d'un prétendu Dieu créateur alors qu'elle n'est qu'une œuvre humaine. J'en déduis finalement que la religion, quelle qu'elle soit, est une création diabolique empêchant l'être humain de progresser et de se parfaire. Ce mensonge qui tient les individus en laisse et les maintient à vie sous tutelle ne peut être une œuvre divine. Selon moi, elle serait plutôt une preuve de l'existence de Satan. Bien sûr, je gardais cela pour moi, car l'idée de Dieu s'accrochait à moi, et je n'arrivais pas à m'en débarrasser complètement. Tout en renonçant au dogme et à l'emprise religieuse, je commençais à m'afficher auprès de mes amis et de ma famille comme déiste. J'avais acquis en tout cas la conviction que pour anéantir le mal islamiste,
Il fallait lui opposer un mouvement de grande ampleur, qui parte de l'intérieur de la communauté musulmane. Mon expérience n'était qu'un exemple parmi des millions d'autres. Après mon expulsion du Maroc, je tentais de reconstruire ma vie afin de mieux combattre ce mal en connaissance de cause. C'était désormais ma principale raison d'être. Si j'étais encore parmi les vivants, c'était pour me consacrer au réveil des foules inconscientes du danger de l'islam politique. À Paris, je participais durant plusieurs mois avec Samia à la création d'une association d'ex-musulmans orthodoxes appelée « D'ailleurs ou d'ici mais ensemble » AM. L'objectif de base était de mobiliser les gens contre la montée de l'intégrisme et du terrorisme. Notre action se tournait vers la communauté musulmane, là où l'islam politique faisait le plus de ravages. Face aux musulmans belliqueux et intégristes, nous voulions dresser des musulmans ouverts, généreux, pacifistes et réformistes, mais aussi des agnostiques, des athées et des convertis. Cette association aurait deux pôles, l'un en Afrique du Nord, l'autre en Europe, précisément à Paris et à Tunis. Elle regrouperait sans discrimination tous dogmes et modes de pensée, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les athées, les gens de gauche comme de droite, pourvu que tous aient une seule idée en tête, lutter contre le terrorisme et construire la paix dans nos sociétés. D'ores et déjà, nous avions invité tous les organismes à soutenir notre action sans équivoque ni courbette diplomatique sur le schéma suivant. La paix est une formidable opportunité politique. Cultiver nos différences et combattre la censure est le meilleur moyen de parvenir à la paix. D'ailleurs, ou d'ici mais ensemble, nous pouvons lutter contre le fléau de l'islamisme politique. Le 4 juillet 1998, le jour du mariage de mon frère cadet à Paris, ma mère fut transportée aux urgences à la suite d'un incident cérébral qui s'avéra après de multiples examens provenir d'un cancer au cerveau. Elle décéda 5 mois plus tard à l'âge de 60 ans dans la maison de l'Ariana, entourée de ses proches, le 8 décembre 1998. Je me trouvais malheureusement alors à Paris. Je rentrais immédiatement pour assister aux obsèques. La disparition de ma mère en l'espace de 5 mois fut pour moi un choc terrible. J'eus beaucoup de mal à admettre la faiblesse et l'impuissance de l'être humain devant la mort. Ressentant le besoin de me tourner vers l'imaginaire pour accomplir le deuil de cette mort, je me lançai dans l'écriture d'un roman, dont le héros, Mazel Azel, cessait de croire en une éventuelle existence divine. Il comprenait que ce n'était là qu'une création humaine, que l'homme avait créé Dieu afin de se rassurer et de tendre vers un idéal suprême. Dieu est un rêve humain que nos ancêtres ont tenté de réaliser à travers les générations, mais ce rêve s'est transformé en un cauchemar dont nous avons du mal à nous réveiller. Tel était le sujet de ce conte mystique. Mon cheminement spirituel aboutit alors à un athéisme pur et dur. J'en voyais balader toute béquille morale religieuse. Après des années d'interrogation et de quête mouvementée, j'atteignais enfin mon équilibre et ma propre philosophie. J'étais enragé. J'ai pris le téléphone pour appeler un ami pour me consoler. Il commença à parler pour me calmer. Il m'a rappelé si lointaines années dans mon enfance, par la piété, les gens me reconnaissaient, et par la prière tous les jours dans la mosquée. Le Coran par cœur je l'apprenais, et le carême jour après jour je faisais. Dans mon adolescence, j'ai loin voyagé, et dans les écoles islamiques, j'ai étudié pour devenir imam de renommée, et guider les gens égarés, leur enseignant ta parole si sacrée. Dans ma jeunesse, j'ai voulu vous prouver mon amour illimité. Mon sang, je vous offrirai. Mon corps, je sacrifierai pour vous rencontrer. Et un jour, pas comme les autres, mes yeux se sont ouverts et le doute m'eut gagné. Me voilà égaré de toi. Me voilà libre de toi. Je refuse de croire en toi. Tu n'existes plus pour moi. Je refuse de me prosterner une autre fois. Je vis ma vie comme je vois. Aucun droit tu n'as sur moi. J'ai oublié tout mon passé. Je vis le présent comme il se doit et le futur j'attendrai. Jusqu'à ma mort je t'affronterai. C'est mon choix et je continuerai. Depuis, la vie est devenue pour moi un fantastique coup de chance dont il faut profiter pleinement. Je suis désormais le maître de moi-même, libre d'accomplir ce que j'estime bon. Je ne crois qu'au concret, plus jamais à un dogme imposé. Je suis arrivé à l'idée que chacun de nous est libre de choisir et de suivre le chemin qui lui plaît selon sa nature et son degré de conscience et de savoir, sans imposer aux autres ses croyances et ses principes. L'humanisme et le pacifisme permettent d'échanger idées et connaissances de façon calme, sans affrontement. La discussion et le dialogue sont alors une source de savoir inépuisable où l'on trouve réponse à ces questions. Chacun a ses propres vérités, mais plus on se rapproche les uns des autres par l'échange,
plus on peut s'entendre et arriver aux bonnes décisions. En écoutant l'autre quelles que soient ses origines, sa couleur de peau et ses croyances, on élimine l'ignorance, le racisme et la maltraitance. On combat la haine. Là où l'humanisme règne, les idées peuvent évoluer. La notion de sacré s'oriente vers l'être humain et vers la terre qui accueille la vie. Pour moi, la religion n'est pas le monopole de Dieu, et encore moins la vérité absolue pour la condition humaine. Je considère Bouddha comme le plus humain parmi les grands hommes de l'humanité, parce qu'il a compris que tout provient de nous indépendamment d'une quelconque intervention divine. C'est en l'humanité que nous devons croire, c'est elle que nous devons apprendre à connaître et aider à réfléchir par elle-même, au lieu de la museler avec des dogmes. Les discours théologiques sont inventés par l'homme afin de circonvenir ses congénères dans le but de les exploiter. Le recours au divin, entité extérieure dont personne ne peut prouver l'existence ou la non-existence, est le prétexte par excellence qui permet de soumettre les peuples. Or, qui fait l'ange fait la bête. Les religions fabriquées par le génie humain ont un effet plutôt diabolique que divin. Elles font régresser l'espèce humaine en l'empêchant de croire en elle-même. Il me semble qu'un Dieu digne de ce nom devrait veiller sur ce monde pour le rendre meilleur, mériter d'être honoré, et non pas seulement s'autoproclamer en tant que créateur. Je ne peux pas admettre qu'un Dieu me demande de croire en lui et fasse de moi son esclave. Face à la malhonnêteté d'une telle emprise, j'ai tendance à tout faire pour m'en libérer. Si ce Dieu existait, je refuserais de me soumettre à lui, car jusqu'à preuve du contraire, il ne mériterait pas que je le fasse. En tant que gnostique, ma gnose ramène Dieu à une neutralité absolue, faisant de lui un zéro neutre qui ne dispose d'aucune influence sur notre existence individuelle et collective. Cela ne m'empêche pas de respecter ceux qui croient en Dieu mais qu'ils ne cherchent pas à imposer leurs croyances personnelles et la cantonnent à la sphère privée. Chacun de nous est son propre prophète et conçoit sa propre religion. Personne ne doit prétendre à prendre le dessus sur l'autre. Je sais que le processus de la foi est propre à l'être humain. Je ne renonce pas moi-même à l'autre moitié de moi. L'intuition et les sentiments participent à ma réflexion autant que les idées concrètes. Mais selon moi, la foi en Dieu n'est en rien supérieure à la croyance en son inexistence. En faisant mienne ce que j'appelle la foi athée, je concilie le spirituel et le matériel sans pour autant faire reposer ma pensée sur l'existence d'un Dieu. En fait, il ne suffit pas de croire en l'homme pour se sentir soi-même. Encore faut-il renoncer à Dieu pour penser par soi-même. Censure étatique de l'athéisme sous Ben Ali. Après les funérailles, j'annonçai à ma famille que j'étais devenu athée. Certains n'y comprirent rien, d'autres se mirent à ne plus m'adresser la parole, mais beaucoup parmi les plus jeunes essayèrent de comprendre ma décision. Je commençai à prêcher l'athéisme auprès de mes cousines et neveux et nièces. Beaucoup furent convaincus que la religion n'est qu'une création humaine. Certains vinrent soutenir le travail associatif effectué avec mes amis pour élever le degré de conscience autour de nous et faire face à l'ingérence de l'intégrisme islamiste, cause de la régression morale de notre peuple. Entre 1998 et 2001, je m'employais selon mes moyens dans le cadre de l'AIME France, à tirer la sonnette d'alarme et à dissuader les jeunes de tomber dans les filets de l'intégrisme pour nourrir le conflit en Irak, où un nouvel État chiite s'était installé après celui de l'Iran, preuve de l'ignorance des États-Unis en matière d'islamisme. La guerre et l'escalade de la violence ne faisant qu'envenimer une situation déjà critique, je commençais à penser que la solution en Orient était entre les mains des esprits libres, issus de la communauté musulmane. La liberté d'expression et de conscience reconquise par les athées, agnostiques, croyants réformistes et laïcs, relevant de cette culture est un obstacle sans précédent au retour vicieux du religieux. Il faut donner libre cours à la critique constructive des religions, lever le voile sur le prétendu sacré et ces discours stériles qui maintiennent au Moyen-Âge. L'islam en tant que religion super-invasive est à l'évidence une source de malheur. Comment vouloir que le monde musulman progresse si les constitutions nationales continuent de s'y référer comme religion d'État et en interdisaient toute critique à ce titre? Où se terre le droit de conscience et les droits de l'homme auxquels on ne cesse de se référer? Le changement doit venir de la base. Un gouvernement ne peut pas instaurer la liberté d'expression au sein d'un peuple qui vit l'interdit et la censure de l'intérieur de lui-même. La révolution culturelle doit partir de l'individu, de la famille, des rues pour atteindre le sommet de l'État, qui n'est autre que l'exécutant de la volonté populaire. Hélas, l'islamisme, même s'il n'est pas passé dans certains pays de culture musulmane, réussit à y maintenir les populations dans l'ignorance. En effet, les islamistes, comprenant qu'ils risquent de se faire attaquer sur leurs idées dépassées et indéfendables, optent pour le camouflage
et s'affichent comme modérés ou comme opposants au pouvoir en place, ce qui ne change rien à leur but suprême. Il est regrettable que cette prise de conscience ne soit pas encore unanime au sein des milieux intellectuels occidentaux. On continue de prendre les islamistes pour des victimes des pouvoirs en place et de leur tendre la main, ce qui leur permet de propager leur poison mortel. En aucun cas, il n'est légitime de marcher main dans la main avec des déments qui ne raisonnent qu'à travers un islam rétrograde et des intérêts personnels. Cette alliance au nom des droits de l'homme ne fait que ternir l'image des institutions laïques. L'expérience iranienne le montre clairement. Quand les partis de gauche se sont alliés à l'opposition incarnée par Khomeini, ce dernier les a massacrés après la Révolution. Aujourd'hui, les esprits libres iraniens regrettent cette alliance, mais le mal est fait. Il faut donc être vigilant et ne pas gober leurs basses manœuvres. Ces criminels n'ont pas de place dans la société. Nous devons les combattre par tous les moyens pacifiques, les marginaliser comme la lie de l'humanité qu'ils sont. Au lieu de chercher à perturber la stabilité politique d'un pays, mieux vaut mener un travail de fond pour faire évoluer les mentalités. Ne nous trompons pas de combat, les pays musulmans vivent la dictature au sein des familles, des quartiers. Ceux qui réclament la démocratie dans ces pays ignorent que ce luxe y est inconnu dans la vie de tous les jours. Comment l'exiger au niveau de l'État? Je militais sans relâche pour un État laïque qui interdit les partis politiques religieux, un État sans voile islamique à connotation politique, sans appel à la prière à la télévision et dans les rues, sans fermeture des bars pendant le ramadan, sans interdiction de consommation d'alcool, de relations sexuelles homosexuelles ou hors mariage, qu'on appelle à la prière à l'intérieur de la mosquée sans déranger les autres, répétai-je, qu'on pratique l'islam si on veut, mais chez soi, en privé. Une partie de ma famille, surtout les jeunes, prirent position avec moi pour soutenir ce combat et éveiller notre entourage. Après 3 ans de travail sans relâche autour de moi, dans les cafés et sur Internet, surtout sur les forums, je créai avec des amis un site web et un forum au nom de l'association AIM France. En l'an 2000, je songeais à créer une branche de l'AIME France en Tunisie. Je me rendis compte après consultation que je ne pouvais pas le faire. En revanche, je pouvais créer une association indépendante de l'AIME sur les mêmes principes mais adaptée aux lois tunisiennes. Je préparais donc tout, ce qu'il fallait, et déposai une demande officielle au ministre de l'Intérieur. Ma demande fut refusée au début parce qu'on ne peut pas créer une association qui encourage l'athéisme dans une société musulmane, ce n'était pas permis par les lois tunisiennes. Je déposai alors une autre demande au nom de l'AIME, Association interméditerranéenne, dans le but de propager le savoir et l'échange entre les 2 rives de la Méditerranée. L'acception ne fut effective qu'après le 11 septembre 2001. Je fus contacté par le secrétaire général du ministre de l'Intérieur, afin de recevoir l'accord de la création de l'association où j'occupais le poste de secrétaire général. À cette occasion, il me prévint que nous ne devions pas tenter de propager l'athéisme. D'une part, le peuple était trop ignorant pour assimiler ces idées. D'autre part, nous serions nous-mêmes accusés d'athéisme. Selon lui, si cela arrivait, le ministre serait obligé de faire fermer notre association pour ne pas être accusé de combattre l'islam. On n'arrive pas à les gouverner avec l'islam modéré, me dit-il. Imaginez avec l'athéisme, ça deviendrait une véritable jungle. Le peuple a besoin de croyances pour espérer une vie meilleure après la mort. L'athéisme, c'est pour une classe cultivée et intelligente. Pourquoi ne pas travailler à cultiver les gens? Le combat contre l'islamisme se fait sur le plan intellectuel. Alors pourquoi ne pas ouvrir des débats d'idées dans les médias pour que le peuple soit informé et puisse choisir? Ce fut tout juste si mon hôte ne s'esclaffa pas. Vous n'y connaissez rien. Vous ne pouvez pas savoir à quel point le sentiment religieux est plus fort que toute logique. Si on fait cela, les islamistes vont inciter le peuple contre nous et nous accuser de combattre l'islam. Et, croyez-moi, la majorité du peuple sera avec eux. Bourguiba a essayé de cultiver le peuple. Vous avez vu comment les islamistes sont devenus de plus en plus opposés à l'État et au progrès? Ils travaillent désormais à détruire tout l'acquis culturel que la Tunisie a pu réaliser depuis l'indépendance. Je sais, le sentiment religieux est plus fort parce que les gens sont en majorité très ignorants. Mais justement, protestai-je, il faut ouvrir les plateaux télévisés aux discussions publiques et en finir avec la censure. Parce que tout ça travaille pour les islamistes. Ils fonctionnent à coups de censure et d'interdiction. Il faut exprimer le problème, crever l'abcès, les sortir de leur trou et les exposer en public. Mon interlocuteur, le visage fermé, appela sa secrétaire pour qu'elle me raccompagne, me signifiant ainsi que l'entretien était clos. Si vous voulez que votre association fonctionne, je vous conseille de vivre votre vie,
et de ne pas chercher la confrontation, me dit-il en me quittant. Je ressortis de cette discussion content d'avoir enfin mon autorisation, mais conscient d'une menace indirecte. Les premières années, les choses allèrent comme prévu. Je travaillais à une revue associative du nom de Thématique, électronique au début puis sur papier en France. J'eus l'idée de la publier en Tunisie, et j'arrivais même à la distribuer au Maroc et en France dans les kiosques. J'avais transformé la maison en local pour l'association. J'y organisais des rencontres et des débats, et des fêtes tous les samedis. J'organisais même des voyages culturels entre l'Europe et la Tunisie, et des excursions à l'intérieur de la Tunisie. À cette période, j'avais l'espoir d'un changement. Je croyais à la volonté du gouvernement tunisien de faire évoluer les mentalités. Malheureusement, ni le gouvernement de Ben Ali ni l'Occident n'avaient la volonté de mener ce combat. Ils condamnaient l'islamisme en apparence, mais au fond l'instabilité et l'ignorance arrangeaient leurs intérêts. L'association et son magazine étaient populaires et fédéraient de plus en plus de monde. L'État avait adopté une position d'observateur actif. Je fus plusieurs fois convoqué par le ministère de l'Intérieur et prévenu de façon plus ou moins directe d'être plus discret, car j'affichais clairement que j'étais athée. Et l'association était connue sur le net et sur le terrain comme une association athée. Elle était même accusée couramment d'être pro-sioniste. À partir de 2003, je remarquai que la revue était cachée dans les kiosques. Les vendeurs ne l'exposaient pas à la vente et les ventes baissaient chaque mois. Je ne perdis pas espoir et continuai mon action, mais je commençais à me poser des questions. Était-on vraiment libre en Tunisie? En fait, la censure n'était pas dirigée uniquement contre les islamistes, mais contre tout courant de pensée opposé aux intérêts de l'État, qu'il soit nationaliste, laïque, islamiste ou autre. On était libre de s'exprimer dans la mesure où l'on travaillait pour le gouvernement. La censure qui protégeait officiellement la société tunisienne contre l'islamisme visait en fait toute opposition, politique ou autre. Le gouvernement se maintenait au pouvoir par tous les moyens sans penser au peuple ni aux générations futures. Cette prise de conscience fut un choc, mais je n'en continuais pas moins à pratiquer mes activités habituelles. Je remarquais bien que des agents de police en civil suivaient mes faits et gestes, mais concentré sur la préparation du numéro 40 de Thématique, je n'y prêtais pas grande attention. Au début de 2003, juste après l'impression du numéro 40, je vis la police débarquer chez moi et tout saisir. Je contactai le ministère de l'Intérieur plusieurs fois, sans obtenir d'explication. Ma revue avait été interdite de façon non officielle, sans raison valable. Je continuais donc mon travail dans l'association sans la revue. Cela ne me découragea pas de continuer à organiser des rencontres et des cercles de discussion. Cependant, je remarquai au fil des jours que le nombre des intéressés baissait. Les gens ne venaient plus. En fait, ils étaient arrêtés et harcelés par la police à leur sortie de chez moi. L'activité en Tunisie s'arrêta totalement. Il n'en restait plus que le statut. À ce moment, la censure resserrait sa poigne et exigeait des médias une soumission totale envers le gouvernement. Les informations se faisaient de moins en moins présentes. Un climat de peur s'installait en Tunisie. On constatait la montée des protestations contre la restriction de la liberté d'expression par le gouvernement. Les partis politiques opposants dénonçaient sa dictature. Ben Ali changea alors de tactique, soi-disant pour combattre les frères musulmans. Il se rapprocha de l'Arabie saoudite, instaura l'islam salafiste et wahhabite, construisit la plus grande mosquée à Carthage et se plaça comme un calife moderne qui protégeait l'islam. M'étant dirigé vers le net avec l'association AIM depuis la France, je fus encore avisé plusieurs fois d'arrêter mes actions sous prétexte du bien-être du pays et de ma sécurité personnelle. J'avais perdu toute confiance dans le gouvernement tunisien. Je songeais à quitter le pays. Colloque de Paris et polémique à propos du livre Karim, mon frère ex-intégriste et terroriste. En 2005, l'AIME de France organisa à Paris un colloque au nom de l'Islam contre Islam. Je fus invité à y participer. J'allais à l'ambassade de France chercher un visa. On m'expliqua que cette demande ne serait acceptée qu'à condition que je signe un document qui m'obligeait à ne pas rester en France mais à rentrer en Tunisie à la fin de mon visa de séjour. Surpris, je signai, car je n'avais de toute façon pas l'intention de rester en France. Le colloque se passa bien. Je fis une intervention sur le danger de l'islamisme, ses méthodes d'infiltration et son utilisation de la taquilla. Et j'eus ensuite un entretien avec les membres de l'association en France sur les problèmes que je rencontrais en Tunisie avec la censure étatique, le sabotage de la revue et les menaces indirectes du ministère de l'Intérieur. Sur ce, ma sœur me fit part de son avis. C'est normal, c'est parce que tu menaces l'ordre public. Quel ordre public? Demandai-je étonné.
Je travaille jour et nuit sur la revue et à l'association. Oui, mais voilà, il ne faut pas dépasser les limites. Quelles limites? Je travaille dans le cadre d'une association. Certes, il y a beaucoup de membres qui soutiennent l'association et qui sont actifs. Moi-même, je n'imaginais pas que les choses arriveraient à ce stade. En rentrant en Tunisie, je vais voir ça avec nos responsables. J'espère que nous réglerons le problème. Je commençais à me poser des questions sur la nouvelle façon de penser de ma 5e sœur. À mon retour en Tunisie, je me plongeais dès mon arrivée dans la lecture de Karim mon frère, ex-intégriste et terroriste, la traduction qu'elle avait faite de mon livre. Je fus choqué par ce que j'y trouvais, surtout quand je tombais sur cette phrase. Et pourtant, mon frère Karim a vécu, vu et même lu tout ce qui est rapporté dans ce livre. Jamais je n'avais lu ce qu'elle avait écrit dans le livre avant sa publication. J'étais au Maroc, et je lui avais fait confiance pour transmettre mon message tel que je l'avais écrit. Après avoir tout lu, je commençais à mieux comprendre le comportement des gens qui, après la lecture du livre, me regardaient comme si j'étais une victime. J'étais sûr de ce que je disais dans mon témoignage, où j'avais transmis mon expérience comme je l'avais vécue. Mais à présent, des années après la sortie du livre, je découvrais que ces accusations n'étaient pas si futiles. Je ne dis pas que tout dans cette traduction était faux ou inventé, mais ma sœur avait détourné le texte dans un objectif évident, charger Salah Karkar, et pour cela me montrer dans le livre comme un individu simplet, victime illusionnée par ses rêves. Dans la version originale que j'avais rédigée en arabe, je n'avais pas voulu parler de moi ni de ma vie, mais de mon engagement dans l'islamisme dès mon jeune âge, de la part qui avait pris notre beau-frère, puis de mon expérience dans la secte chiite islamiste, et enfin de mes doutes sur l'islam politique. En revanche, ma sœur avait puisé dans sa propre vision de notre enfance en présentant des faits de son imagination comme des vérités. Elle s'était complue à une construction psychologique qui tenait de la fiction romanesque. Ça ne reposait sur aucune logique et rendait le récit non objectif. Je ne pus me retenir de lui téléphoner aussitôt pour lui demander des explications. Elle ne voulut pas me répondre sur le champ. Elle me dit qu'elle m'expliquerait tout quand elle viendrait en Tunisie. Elle vint en effet peu de temps après, envoyée par l'association, car j'étais préoccupé par le travail sur la revue, que je voulais améliorer. J'avais besoin de plus de moyens et de professionnels qui puissent m'aider. Samia n'était pas contre l'idée, mais elle me répéta que je devais me montrer plus modéré, ne pas dépasser les limites. Ne sachant comment interpréter cela, je lui demandai des explications, qu'elle m'assena avec netteté. Si je voulais que l'association et que la revue continuent d'exister, j'avais deux choix, ou bien ne pas agrandir l'association, rester le plus discret que possible et me contenter du peu, ou bien changer mon discours selon la norme de la politique de Ben Ali et rentrer dans le moule. Sans l'un de ces deux choix, je risquais d'avoir des problèmes. Je pouvais imaginer le pire en ne suivant pas les règles du jeu. Suite aux discussions que j'eus avec elle, je compris beaucoup de choses qui m'étaient jusque-là confuses dans l'histoire de la sortie de mon livre. Le fait que le texte que je lui avais confié au début des années 90 ne soit sorti qu'en 1997 et la justesse de certaines accusations lancées contre lui. De la part de Salah Karkar, j'avais toujours considéré comme le comble du cynisme qu'il tente de minimiser le rôle qu'il jouait dans le récit en faisant croire aux journalistes que le livre était noyauté par le gouvernement de Ben Ali. Une revue proche des islamistes avait lancé cette accusation contre le livre, mais je n'y avais pas trop prêté attention à l'époque, connaissant leur habitude pour se mettre toujours dans le rôle de la victime. C'était aussi la thèse défendue par Nicolas Beau du Canard Enchaîné et Jean-Pierre Tuquois du Monde, qui avaient consacré un chapitre de leur livre « Notre ami Ben Ali » à une des victimes de ce pouvoir, Salah Karkar soi-même. Toutefois, mon beau-frère n'avait diffusé à ses journalistes que la première partie de l'information, taisant soigneusement l'épilogue de l'affaire. Son assignation à résidence pour intégrisme et terrorisme notoire. En effet, des informations que j'y avais mises avaient été manipulées et interprétées spécialement contre mon beau-frère par le service secret de Ben Ali. Pour bien comprendre ce qu'il s'était passé et que je ne découvrais qu'en 2005, il faut revenir à 1990, quand j'avais décidé de publier mon livre et confier le manuscrit en arabe à ma 5e sœur pour qu'elle s'occupe de le traduire. J'avais mis celle-ci en relation avec l'agent du service secret tunisien bourguibiste qui m'avait interpellé et interrogé, afin qu'il lui donne un coup de main en cas de besoin. J'étais en effet convaincu que celui-ci avait tout compris du danger des islamistes dans le pays. Après mon départ au Maroc, cet homme avait donc pris connaissance du livre en compagnie de ma sœur. Peu après son arrivée au pouvoir, Ben Ali s'était rapproché des pays du Golfe et de l'islam soi-disant modéré,
se présentant comme le chef d'État protecteur de l'identité arabo-musulmane. Suite à cette nouvelle politique, le gouvernement avait séparé les islamistes en deux parties. Les pro-Ghanouchi avec lesquels il pouvait trouver un terrain d'entente et les pro-Karkar avec lesquels il refusait toute négociation. Du coup, mon manuscrit était une aubaine pour notre ami du service secret. Non content d'utiliser toutes les données détaillées dedans pour frapper la branche dure du MTI, il avait suivi de près la réécriture du livre de 1992 à 1997. Il était venu plusieurs fois en France réviser et diriger la rédaction du livre dans l'objectif du gouvernement tunisien. Casser Salah Karkar et convaincre le service secret français du danger de ce dernier. Il avait aussi mis ma sœur en contact avec des personnalités françaises pour l'aider à publier. Un autre ressort familial intervient dans l'histoire. Samia avait renoué avec Samira. Après tout, elles étaient sœurs. Astucieusement renseignée par le type du service secret, elle ne laissa pas ignorer à celle-ci que Salah Karkar s'était marié religieusement au Maroc avec une deuxième femme qu'il voyait pendant ses absences. Elle lui en fournit même des preuves. Samira savait évidemment que la religion musulmane donne à l'homme le droit d'épouser une deuxième, une troisième et une quatrième épouse sans aucune obligation d'en informer les autres, et qu'elle l'autorise aussi à leur mentir. Pourtant, elle refusa totalement de l'accepter. Elle voyait ses sacrifices et son soutien envers son époux, réduits à néant par ce dernier. Animée par la rage, elle fouilla dans les affaires de Salah Karkar et trouva un faux passeport à son nom rempli de tampons de divers pays comme le Soudan, l'Algérie et le Maroc. Elle en fit une copie avec d'autres papiers concernant les activités hors la loi de son époux au sein des réseaux islamistes terroristes et transmit le tout au service secret. L'État français avait pris au sérieux le contenu du manuscrit ainsi que les informations du gouvernement tunisien, confirmant ce que je relatais sur les relations de Salah Karkar avec les milieux terroristes en Iran, au Soudan et en Algérie. Malgré cela, il n'aurait rien pu faire, n'ayant pas de faits et d'actes sur son territoire. Avec ces dernières preuves tangibles que Salah Karkar utilisait son statut de réfugié politique en France pour des activités hors la loi et dangereuses, le dossier était désormais au complet. Salah Karkar était fini, détruit. Sa vie politique islamiste était atomisée. Le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua signa le 11 octobre 1993 un ordre d'expulsion contre Salah Karkar sur la base d'un soupçon d'appui actif à un mouvement terroriste. Un appel interjeté par Salah Karkar devant le tribunal administratif de Paris fut débouté le 16 décembre 1994, le tribunal estimant qu'il avait gardé des liens étroits avec des organisations islamiques utilisant des méthodes violentes, ce qui justifiait la décision ministérielle par la nécessité d'assurer la sécurité publique. Salah Karkar, ne pouvant être renvoyé en Tunisie vu son statut de réfugié, il fut assigné à résidence dans l'attente qu'un pays tiers accepte de l'accueillir. Il séjourna dans le Finistère, à Brest, à Saint-Julien-Chapteuil, à Caïr et enfin à Digne-les-Bains, où il était contraint de se présenter à la police une fois par jour. Le 15 janvier 2005, une hémorragie cérébrale le plongea dans un long coma, dont il sortit diminué et aphasique. L'assignation à résidence ayant été finalement levée en octobre 2011 après la fuite de Ben Ali, il retourna brièvement en Tunisie, assister au congrès d'Ennahda, où il fut élu le 17 juillet 2012 membre honoraire du Conseil de la Choura. Il est décédé le 18 octobre suivant. L'arnaque et la déception. En 2005, je comprenais enfin toute l'histoire. Mon manuscrit avait été chargé pour servir les intérêts du gouvernement tunisien et des vengeances personnelles. Les accusations de connivence avec le pouvoir tunisien qu'avait suscité le livre à sa sortie étaient dues aux interventions de l'inspecteur qui avait aidé Samia à le rédiger. Pendant le procès qui avait suivi, quand j'avais dû aller en France témoigner au tribunal après mon retour du Maroc, tout m'avait été facilité. Je ne possédais alors ni carte d'identité ni passeport, mais cela s'était réglé en quelques jours, et j'avais obtenu sans problème le visa pour la France. Je croyais naïvement que l'État tunisien me prenait enfin au sérieux. Je n'avais pas songé qu'on utilisait mon témoignage à des fins politiques. Je le comprenais aussi tardivement, lorsque le ministère de l'Intérieur était revenu sur son refus d'autoriser notre association en 2001, c'était pour améliorer l'image de marque tunisienne aux yeux de la communauté internationale, pour montrer que c'était un pays libre qui participait au combat contre le terrorisme islamiste. Ils n'imaginaient pas que mon travail dans l'association aurait un tel succès. Ils ne s'étaient pas privés ensuite de me mettre des bâtons dans les roues. À présent, j'étais mis devant le fait accompli.
Si je voulais que l'association puisse continuer à exercer, il me fallait soutenir Ben Ali et appeler à un islam modéré. Ça, jamais. Je refusais l'idée de faire partie de la machine de Ben Ali ou du gouvernement. Furieux, je ne l'envoyais pas dire à ma sœur. Je m'étais débarrassé de l'islamisme pour vivre librement sans dépendre de personne, que ce soit Ben Ali ou n'importe qui d'autre. Je continuais de travailler, attendant de voir quelle procédure on allait mettre en œuvre pour me faire taire. Effectivement, en 2003, alors que je recommençais à être très actif sur le net et sur les forums tunisiens et autres, on me priva d'Internet à maintes reprises et pendant des jours. Cela ne me freina pas, au contraire. Je travaillais avec plus d'acharnement sans oublier de continuer mes activités sociales dans l'association. Je fus convoqué par la police, cette fois à l'Ariana, où l'on me dit que j'étais trop actif et qu'il fallait arrêter ça, mais je ne perdis pas courage pour autant. Je remarquai cependant qu'il y a de moins en moins de membres actifs. Seules les personnes qui m'étaient proches restèrent fidèles à l'association. Je décidai à la fin de travailler seul. Je créai en février 2005 mon propre site et forum, islamla.com. Des pro-islamistes me suivirent sur Islamla et firent tout pour saboter le site, sans y réussir. Malgré tout, je continuais à critiquer l'islam et à réclamer le droit de parole en Tunisie pour les ex-musulmans. J'écrivais des dizaines d'articles dénonçant les principes criminels de l'islam, comme l'interdiction de l'apostasie ou la non-reconnaissance des droits de l'individu, y compris les enfants et les femmes. Je dénonçais le danger qui guettait l'Europe et nos pays vu l'ingérence des islamistes dans la société et leurs basses méthodes pour y propager leur venin. Je fus bâillonné et mis en résidence surveillée. Mais tout ce que j'avais prédit arriva. Mon pays fut islamisé, et je fus obligé de le quitter. J'espérais encore que le gouvernement tunisien comprendrait que combattre l'islamisme ne se fait pas par la censure. J'avais essayé plusieurs fois de les convaincre qu'il fallait donner aux classes moyennes les moyens de participer à combattre ce danger islamiste. Malheureusement, selon eux, l'État devait combattre seuls les islamistes, en appelant à un islam soi-disant modéré et ouvert, sans toucher à l'islam des masses populaires. Ben Ali était même parti au Hajj pour mieux se présenter en bon musulman et défenseur de l'islam. Il avait permis à l'islam à la saoudienne de se propager en Tunisie. Critiquer l'islam signifiait uniquement pour lui permettre aux islamistes de monter le peuple contre lui. De là venait tout le problème. Malgré tout, je croyais toujours à l'éducation du peuple tunisien au débat et à la liberté d'expression. J'abordais ainsi la question sur mon site en mai 2005. La mentalité tunisienne accorde une place importante au chef de la famille et par analogie au chef du pays. Le chef dégage ce qu'on appelle en arabe « el haïba », le prestige du chef. Ce prestige est essentiel pour être respecté et craint, et donc pour exercer le pouvoir. Chez nous, sans prestige, il n'y a pas de respect, et quand il n'y a pas de respect, il y a désordre. Le jour où nous pourrons critiquer nos pères, aînés, profs ou chefs d'entreprise, sans nous voir accusés de leur manquer de respect, à ce moment-là, nous pourrons prétendre critiquer ceux qui nous gouvernent. Pour cela, il faut apprendre à critiquer les idées sans mettre en cause les personnes. C'est un art où les Européens sont passés maîtres, mais qui n'a pas été acquis du jour au lendemain. Long fut le combat mené pour obtenir cette liberté de raisonnement. En Tunisie, il suffit d'aller sur un site dit d'opposition politique pour comprendre que les gens qui s'y expriment ne comprennent rien à ce que signifie opposition et encore moins liberté. En effet, ils appellent à une liberté qu'ils interdisent eux-mêmes au nom de la liberté. Ils imposent leurs idées avec force et n'hésitent pas pour se faire à insulter toute personne qui leur oppose son désaccord. Pour eux, le camp des justes est celui qui se dresse contre le régime actuel. Sinon, on est non seulement un partisan déclaré du gouvernement, mais on est même payé par l'État. On le voit, le choix est limité. Si ces gens qui se prétendent opposants politiques au régime veulent réellement la liberté pour toutes et tous, il faut qu'ils montrent plus de discernement et apprennent à écouter le point de vue de ceux qui les contredisent. Ils sont contre le gouvernement, c'est leur droit, mais qu'ils laissent autrui donner son avis personnel sur la question, sans l'abreuver d'insultes, et lancer contre lui des accusations ridicules. C'est là que réside la vraie liberté. Ne faut-il pas donner si l'on veut recevoir? Si ces gens étaient plus ouverts d'esprit, l'opinion publique leur donnerait raison depuis longtemps. Au contraire, ce sont des ennemis de la liberté et de l'humanité. Quel est l'intérêt de cette prétendue opposition, si son but est de substituer une dictature à une autre? Je vise particulièrement ici l'opposition islamiste qui pleurniche et vocifère sans fin sur le manque de liberté qu'elle rencontre en Tunisie. Cette critique est dirigée à 80% à l'encontre de personnes physiques, dans la plupart des cas sans apporter de preuves.
Ce ministre-ci est un voleur. L'épouse du président a fait ceci. Sa fille a été vue portant une mini-jupe dans une boîte de nuit. Voilà le genre d'attaque auquel se livrent ses prétendus opposants, ce qu'on appelle en arabe takti wa tarik et en français des ragots. Est-ce vraiment de la critique? S'agit-il d'une façon valable de manifester son opposition? Dans ces radotages haineux, voit-on un projet politique et social? Les opposants islamistes ont le culot d'affirmer que la liberté n'existe pas en Tunisie. Mais depuis quand? En quel pays? La diffamation représente-t-elle une quelconque liberté? En Europe, on ne se permet de diffamer de cette façon ni les chefs politiques ni monsieur et madame tout le monde. Les diffamateurs comparaissent en justice. Il arrive même que les magazines à scandale soient condamnés. Hélas, en parallèle, les médias européens laissent les mêmes opposants diffamer tout le monde sur leur site web. Par ignorance de la réalité du terrain ou par intérêt idéologique, ils n'hésitent pas à appeler opposants ceux qui ne sont en fait que des terroristes islamistes. Certains de ces médias recherchent des scoops scandaleux pour fidéliser leur public, soutenant ainsi ces soi-disant opposants dont ils présentent comme une vérité absolue les conclusions arbitraires, à savoir que la liberté d'expression est bafouée en Tunisie. Le problème ne saurait être dissocié de son contexte. Il faut prendre en considération les facteurs sociaux et enseigner dès l'école ce que signifient les termes « critique » et « liberté » pour les employer à bon escient. L'Occident qui se croit si libre doit faire lui aussi son autocritique. À Tunis, on emprisonne ou on censure des journalistes, c'est vrai. Mais sans parler des États-Unis où on tue et bombarde carrément ceux-ci, l'information en Europe est déformée et ou minimisée par les médias qui la présentent, ce qui n'empêche pas les Européens de prôner la liberté d'expression et les droits de l'homme. On oublie que l'Europe fut la première après l'Arabie saoudite à soutenir et donner refuge aux criminels islamistes. Les intellectuels européens se montrent également méfiants envers les esprits libres issus du monde arabo-musulman. Un peu comme si la liberté ne pouvait être vue que par un œil européen, ou si la démocratie ne pouvait venir que de l'Occident, ou si l'Orient ne pouvait donner naissance qu'à des dictatures militaires ou religieuses. On accuse tel pays d'être une dictature parce qu'il combat une opposition armée. Par contre, les États-Unis s'arrogent le droit d'assassiner des combattants dont le seul tort est de vouloir libérer leur pays d'une colonisation étrangère. On bombarde des civils, mais on jure qu'on le fait pour la meilleure des causes. Combattre le terrorisme. Certains justifient de pareils actes par la démocratie et les droits de l'homme. Quelle est la différence entre un Saddam qui combattait et assassinait ses opposants et les États-Unis qui combattent et assassinent ces mêmes opposants parce qu'ils refusent une nouvelle dictature et une occupation étrangère? On peut difficilement affirmer qu'il y en a une, d'autant que, on le sait, les Américains furent les protecteurs de Saddam Hussein avant de devenir ses ennemis acharnés. Tout cela doit nous pousser à réfléchir avant de lancer des accusations gratuites, et les donneurs de leçons tels l'Europe et les États-Unis doivent se remettre en question avant de juger les autres puissances. La liberté à l'européenne n'est qu'un vaste mensonge qui laisse croire aux citoyens qu'il est libre alors qu'il ne dispose que d'un espace de liberté très restreint. Il croit vivre dans un pays de démocratie alors que la vérité est tout autre. Il croit choisir ses représentants alors qu'il les a élus suite à un lavage de cerveau orchestré par les médias. Seulement, en Europe, on fait les choses avec doigté pour qu'elles présentent une apparence flatteuse. Nous sommes loin de maîtriser cet art. Par conséquent, soit nous apprenons nous aussi à exceller dans les apparences afin de donner au monde extérieur l'image politiquement correcte attendue, soit nous devenons libres en appliquant nos propres valeurs. Le sujet est complexe. Nulle part au monde la politique n'est transparente. On manipule à loisir les populations, les religions et les sectes dans le but de dominer. On oriente les discours, on désigne d'autorité des coupables. Pour ma part, j'évite de rentrer dans ce jeu. Je ne me fie pas qu'à une seule source, je me renseigne et recueille des informations. Et surtout, je n'accuse pas gratuitement. Chacun a sa propre vision, ses défauts et qualités. D'où le besoin de discussion et donc de liberté d'expression, seul garant d'évolution. Certes, je ne prétends pas que la Tunisie est un pays libre, et l'Europe ne l'est pas non plus. En revanche, la société européenne a beaucoup évolué, notamment au XVIIIe siècle, et de ce fait elle arrive à forger des gouvernements en principe démocratiques. En revanche, dans les pays arabo-musulmans, nos sociétés sont par trop en retard sur l'éducation citoyenne. Et l'ensemble des gouvernants profitent de la situation pour maintenir voire accroître ce retard. Nos sociétés n'aident guère le peuple à prendre et conserver un pouvoir construit démocratiquement. C'est très grave, tant sur le plan social que politique, il ne faut pas traiter ce fait à la légère.
Prendre en considération des paramètres tels que la situation sociale et la stabilité politique et économique permettrait d'assainir la situation. Avant d'accuser tel ou tel pays de dictature ou de censure, la priorité est de se mettre tous d'accord sur ce que représente la liberté. Nous devons cesser de considérer un bien si précieux selon des normes européennes, américaines ou saoudiennes. Admettre définitivement des normes universelles et accorder à chaque pays la liberté de sa propre réflexion. Les esprits libres du monde arabo-musulman sont seuls à connaître suffisamment le terrain pour proposer des solutions adéquates. Il est important que certains révisent leur définition du mot « liberté ». La liberté doit s'étendre en tout lieu et à tous, hommes, femmes et enfants, sauf à l'égard des liberticides qui contestent le droit à la différence sexuelle, ethnique et religieuse, c'est-à-dire les islamistes, et la majeure partie des fanatiques religieux. Lors de l'affaire de la caricature danoise du prophète en septembre 2005, je soutins à travers plusieurs de mes articles la liberté de critiquer l'islam. J'exprimais mon point de vue sur les forums tunisiens. Je m'en vis banni. Mon travail dans l'association était de moins en moins lu et commenté. L'accord formulé par ma sœur Samia d'entreprendre une autre édition de mon livre n'était qu'une parole en l'air. Du coup, je rompis tout contact avec elle et avec l'M de France, qui ferma peu après, et je présentai ma démission à l'AIME de Tunisie. La certitude. Ma décision de quitter mes activités associatives et de travailler en solitaire, en ne dépendant que de moi-même, m'a conduit à une conviction profonde. Nul ne peut être le maître d'un autre, mais seulement de lui-même. Jusqu'à présent, je n'avais pas de responsabilité morale pour les propos tenus en mon nom. Je me sentais uniquement responsable de ce que j'avais personnellement exprimé à travers mes articles, écrits et vidéos, que ce soit sur mes sites, les réseaux sociaux ou dans mes livres. Cette démarche m'a redonné confiance en moi et m'a encouragé à reprendre le contrôle de mon propre destin. Je prenais conscience que je pouvais façonner mon avenir et prendre des décisions en accord avec mes convictions et mon intégrité personnelle. Cette nouvelle approche m'a permis de retrouver mon assurance et de réaffirmer ma singularité en tant qu'individu autonome, capable de tracer mon chemin avec détermination, tout en reconnaissant que le changement est la seule certitude dans la vie. Dans cette quête d'indépendance et d'épanouissement, j'ai appris que la capacité à s'adapter au changement est essentielle pour évoluer et réaliser pleinement mon potentiel. De la résidence surveillée à Tunis à l'exil. Début 2006, je n'étais plus en contact avec ma sœur. J'étais de plus en plus isolé. On me coupait l'Internet tout le temps, mes sites étaient censurés, et chaque fois que je trouvais un proxy pour participer, celui-ci était censuré quelques jours après. Je subissais même une censure de la part de Google, qui m'empêchait de faire de la publicité pour mon site. En février 2006, je lançai contre la censure en Tunisie des sites islamla.com et labidikm.com, une pétition dont voici un résumé. Combien de temps encore faudra-t-il attendre l'établissement de la liberté d'expression comme un droit fondamental en Tunisie? On bafoue cette liberté pour complaire à telle religion ou telle croyance. Ayons le courage de le dénoncer haut et fort. Mon site islamla.com et mon site arabe labidikm.com, de même que d'autres blogs, ont été censurés le 18 février 2006, suite à l'affaire des caricatures danoises que j'ai évoquées dans le cadre de mon soutien à la liberté d'expression. Ce qui est sacré, vrai et intouchable pour les uns ne l'est pas forcément pour d'autres. Les mots doivent être critiqués par des mots, non par la censure. J'ai créé le site islamla.com en vertu de ce droit. Ce portail personnel a pour objectif la valorisation et la diffusion des analyses et des critiques sur l'islam orthodoxe. Cette initiative vise à permettre aux musulmans orthodoxes de réviser leur héritage culturel et de se libérer de la tutelle dogmatique. Islamla.com offre aux esprits libres de toute origine et croyance un espace d'expression privilégié où chacun peut participer à la réflexion commune. Il se veut une banque de données rassemblant des critiques constructives, issues de sources fiables et de personnes dignes d'intérêt. Je vis en Tunisie, c'est de là que je lance cette pétition. Je demande aux autorités tunisiennes de lever cette censure qui a assez duré. Mon site a prouvé son ton de liberté absolue. Jamais un article ou un post n'a été censuré, et personne n'a été banni sur mon forum. Je vous demande de signer cette pétition pour montrer aux autorités concernées que nous sommes nombreux à défendre la liberté d'expression. J'espère que mon appel sera entendu. Cette pétition fut sans grand effet. Étant privé d'Internet et mes sites étant censurés, j'essayais de continuer mes activités dans les cafés de Tunis,
en particulier celui de l'Étoile du Nord, fréquenté par les athées. Au mois de mars 2006, des agents de police vinrent chez moi m'apporter une convocation officielle du chef de la police du gouvernorat de l'Ariana. Quand je me présentai, le commissaire m'intima poliment d'arrêter toute activité et de rester chez moi, sous prétexte que je mettais ma vie en danger en critiquant l'islam et que l'État devait me protéger. Il me demanda de ne plus me déplacer sans les en informer, de me contenter de mon travail et de couper tout contact avec autrui sinon pour gagner ma vie, ni plus ni moins. Il me dit même qu'il pouvait m'aider à trouver un travail pour tourner la page. Il parla longuement, insistant sur le fait que l'islamisme est le combat de l'État et qu'on ne peut permettre aux simples citoyens de toucher aux principes de l'islam. Bien que lui-même n'y croie pas, la religion était à son avis utile socialement. L'État la protégeait pour pouvoir gouverner le peuple et pour qu'on ne puisse pas l'accuser d'être contre l'islam. Il me rappela aussi que la loi tunisienne punissait de prison toute personne qui attaque ou critique l'islam. À partir de mars 2006, un agent de police en civil fut posté près de chez moi. Personne ne pouvait me rendre visite sans que l'on vérifie son identité. Moi-même, je ne pouvais pas me déplacer sans être suivi, et je devais rapporter mes moindres déplacements. Entre 2006 à 2011, je me trouvais donc isolé chez moi en résidence surveillée non officielle. J'acceptais cette dure réalité et me cloîtrais chez moi. Je fus convoqué de multiples fois par la police de l'Ariana. En plus, je n'avais plus les moyens de subsister avec le peu que j'avais. Je faisais des petits boulots pour vivre. Lors de cette période de censure physique et morale, je remis encore une fois mon combat en question et cherchai à vivre comme un individu lambda, sans rêve ni espoir à part celui de survivre. Un cauchemar. Durant cette période, je jetai les armes, j'abandonnai tout combat et me résignai à mener une vie banale. Durant ma vie, j'avais changé plusieurs fois d'idées, et il se pouvait que j'en change encore, car les idées ne sont ni sacrées ni uniques, et tout évolue en ce monde. On juge selon ce que qu'on est sur le moment, pas selon ce qu'on a été par le passé. J'étais arrivé à cette conclusion. Étant tous différents, nous ne pouvions pas penser tous pareil. La seule évidence était l'évolution des idées. Cette conviction me rendait plus souple, tout en restant très ferme dans mon choix. La foi athée ou rien. Je me contentais d'écrire sans publier, révisant ma vie et réfléchissant à 3 sujets qui me semblaient essentiels. À quoi mène l'islamisme sunnite? À quoi mène l'islamisme chiite? À quoi mène la politique de l'Occident et de ses alliés? Ces 3 forces internationales qui se battent pour imposer leurs dogmes respectifs au reste du monde. Début 2007, je fus invité à un colloque anti-islamiste, mais le visa me fut refusé. Là, je compris que j'étais en prison chez moi. Après cette rebuffade, j'essayai au mois d'août 2007 de voyager en Algérie. Je fus arrêté à l'aéroport et incarcéré dans la prison de Mornaguia près de Tunis, sous prétexte que j'étais recherché. On me relâcha au bout de quelques jours de détention en prétendant qu'il y avait eu erreur, mais j'avais très bien compris. C'était une manœuvre pour me dissuader de quitter la Tunisie et m'obliger à rester chez moi. J'avais monté une société de création de sites internet qui me permettait de travailler depuis chez moi. Je me renfermais alors sur moi-même en attendant de trouver une solution pour quitter le pays. Lors du soulèvement populaire de 2011, pourtant, je me rendis à l'évidence. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Toutes les religions et croyances s'étaient retirées de la scène politique et sociale, sauf l'islam orthodoxe, qui continuait de prospérer et allait profiter de la brèche pour arriver à ses fins maléfiques. Car tant que ce facteur d'impérialisme, d'injustice, de censure et de mensonge sévirait, il n'y aurait pas de paix, et nous resterions à la traîne en termes de progrès et de dignité. La majorité de ceux qui se disaient musulmans n'y connaissaient rien. Il fallait leur dévoiler la vérité pour qu'ils ne risquent pas d'y tomber. Je recommençais à sortir et participais aux manifestations pour la liberté et contre Ben Ali. Après la fuite de ce dernier, je continuais de participer avec les voisins à la protection de notre quartier. Pendant presque 15 jours, nous travaillâmes tous ensemble côte à côte. Islamistes, homosexuels, athées. Il n'y avait aucune différence entre nous. Cependant, après les quelques semaines de fraternité qui avaient suivi la fuite de Ben Ali et le lever de la censure le 14 janvier 2011, cela changea avec le retour de l'étranger des islamistes d'Ennahda. J'essuyais plusieurs incitations musclées à revenir à l'islam, assorties de menaces de mort si je n'obtempérais pas. Je continuais sans perdre courage à participer aux manifestations pour la liberté et la laïcité. Mais vu la façon dont les choses tournaient, le retour en force des islamistes en Tunisie, je me trouvais réellement en danger. Après quelques mois de liberté, cela devenait de jour en jour plus grave.
Les islamistes suscitaient des manifestations dans tout le pays pour réclamer l'application de la charia. Des violences étaient perpétrées contre toute forme de liberté, comme l'attaque du film de Nadia El Fani ou celle de la chaîne TV Nesma. Je reçus des menaces sérieuses et directes d'islamistes que je connaissais bien, et des amis proches me conseillèrent de partir vu le climat d'insécurité dû à l'absence du pouvoir. Cette fois, je songeais pour de bon à quitter la Tunisie. Cependant, avant de prendre une telle décision, je voulais attendre les élections. Si les choses évoluaient vers le mieux et qu'on pouvait vivre en liberté et en paix en Tunisie, je n'avais aucune envie de quitter le pays. Au début de l'été 2011, l'inspecteur du ministère de l'Intérieur vint plusieurs fois chez moi, me demander de travailler avec eux à combattre les islamistes, parce qu'il fallait tout faire pour les empêcher de prendre le pouvoir. Je lui répondis que je n'étais pas intéressé car je n'avais aucune confiance en l'ancien régime. Depuis des années que je luttais pour la liberté en Tunisie, personne n'avait pris mes alertes au sérieux, ni ne m'avait aidé au ministère de l'Intérieur. Au contraire, on m'avait enfermé chez moi. Ce fut dans les rangs des partis politiques appelant à la laïcité que je participais activement aux élections. Hélas, comme on le sait, le peuple tunisien trop influencé par l'islam vota en majorité pour Ennahda, ce qui ne me laissait d'autre choix que de quitter le pays au plus tôt. Tout ce que j'avais prédit était arrivé. Mon pays était islamisé, et j'étais obligé de le quitter. À la fin de 2011, je me résignais à partir pour la France en passant par les Pays-Bas. J'entamais la procédure pour avoir un visa vers la Hollande suite à l'invitation d'un ami. J'eus le visa sans problème au bout d'un mois, et je quittai la Tunisie en janvier 2012, avant que les islamistes n'accèdent au pouvoir. Arrivé aux Pays-Bas, j'habitais chez mon ami pendant une période. Je me préparais à gagner la France quand j'appris que, d'après la loi de Dublin, je devais demander l'asile dans le premier pays européen atteint. J'allais donc au centre d'asile situé à Terre-Appel, au nord du pays, pour demander officiellement l'asile politique. C'est ainsi que, après un peu plus d'un an, je finis par obtenir le statut de réfugié politique aux Pays-Bas. Renouer avec l'identité amazigh. En juin 2013, une fois bien installé, je commençais à m'organiser et à reprendre mes contacts par Internet en Tunisie et en France. Je me remis à critiquer l'islam orthodoxe à travers mon forum, mon site et les réseaux sociaux. Enfin, je créai une chaîne YouTube que je nommais « Connaître la religion d'Allah ». C'est au cours de ces discussions sur le net avec des ressortissants d'Afrique du Nord que je me rendis compte de l'importance de l'identité amazigh propre à cette région. Identité basée sur une terre et sa culture multimillénaire, et non sur la race ou la croyance. Je mesurais qu'elle seule pouvait nous sauver de l'impasse que vivent nos peuples, affublés d'une identité arabo-musulmane qui n'est pas la leur. De là, je compris que le mythe de l'identité arabo-musulmane est en grande partie la cause de nos problèmes, car un peuple sans identité ne peut avancer, évoluer ni participer à l'évolution de l'humanité. Cette réflexion m'amena à discerner que si l'islam orthodoxe combat les identités nationales et arabise les peuples, c'est pour lier à jamais leur sort à l'islam. De là, je considérais que la crise identitaire vécue par le peuple nord-africain sur son propre territoire et à l'étranger est due au fait que l'islam s'escrime à lui arracher son identité. Devenu orphelin, il est forcé d'endosser l'identité arabo-musulmane en même temps que l'islam. Et il va de soi qu'un peuple à qui on impose une identité est un peuple sans dignité, soumis et maintenu en esclavage. Beaucoup de partis politiques en Tunisie ou en Égypte considèrent l'identité arabo-musulmane comme une donnée essentielle sur laquelle doit se baser la Constitution, car elle représente réellement le peuple. Depuis l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui, la question de l'identité arabo-musulmane est une revendication générale, une vérité sacrée, seule issue pour nous protéger de tout effacement culturel, même après le soulèvement contre les dictatures. Mais, sommes-nous vraiment des arabo-musulmans? Et si l'idée de l'identité arabo-musulmane n'était rien d'autre qu'un mensonge alimenté par les islamistes pro-arabes, le complot de l'effacement identitaire par l'Europe occidentale dénoncé par les islamistes peut aisément être retourné contre le monde arabe. Avant de savoir qui nous sommes, il faut d'abord définir la notion d'identité. Sur quels critères se base l'identité d'un peuple? Concerne-t-elle le peuple, le groupe, le pays, les individus? L'identité est ce qui détermine un individu ou un groupe donné et le différencie des autres. Cela regroupe les façons dont l'individu ou le groupe se définit lui-même et dont il est défini par autrui. L'être humain a besoin de s'identifier individuellement et socialement pour pouvoir avancer. Sinon, il vit une crise d'identité qui le bloque sur tous les plans.
L'identification d'un peuple est comme celle d'un individu. Une personne qui ne connaît pas son sexe ne peut choisir son orientation sexuelle. Un peuple qui ne connaît pas son identité ne peut choisir son orientation culturelle. L'identité n'est pas seulement ce que l'on revendique ou que l'on impose, c'est une évidence qui émane de l'intérieur et qui commande la pratique à l'extérieur. Il ne suffit pas de prétendre être un homme ou une femme, il faut que notre comportement convainque notre entourage de cette réalité. Il en va de même pour l'identité collective. Il ne suffit pas qu'elle soit proclamée ou imposée. Il faut qu'elle soit pleinement vécue au présent, ainsi qu'à travers le passé du peuple, son histoire. Un peuple ou un groupe se définissent selon plusieurs critères. On se contentera des plus importants, cités dans l'histoire. Le critère du sang ou de la couleur de la peau est le plus ancien, il remonte à la préhistoire, comme la différenciation entre les familles d'animaux. Il est utilisé dans l'histoire pour différencier les peuples sur des bases héréditaires et physionomiques. Ce critère est à l'origine des génocides, de l'esclavagisme et des crimes racistes. Aujourd'hui, suite à l'évolution de l'esprit humain, ce critère est considéré comme inhumain. Toute personne ou groupe s'identifiant uniquement par ce critère est condamné par les esprits civilisés. Le critère de la foi religieuse et de l'appartenance idéologique est une évolution par rapport au précédent. Il s'oppose au critère racial et définit l'identité d'un peuple par rapport à ses croyances. C'est constaté chez les chrétiens, et plus clairement encore dans l'islam sous la notion d'El-Oumma. Dans l'histoire, ce critère a permis de créer des empires despotiques et impérialistes dans lesquels les minorités religieuses ou idéologiques sont opprimées et vouées au silence par la majorité. Ce critère est à considérer comme aussi dangereux que le critère racial, même s'il se base sur les idées plutôt que sur l'apparence. Le critère de la langue et de la culture est apparu ensuite pour partager les peuples. Il ne prend pas en compte la physionomie ni la croyance, mais la langue parlée et ce que véhicule cette langue comme comportement social et culturel. Cette préservation culturelle et linguistique se traduit par la répartition en nations. Malgré son évolution par rapport au précédent, ce critère reste imparfait, car il crée des groupes fermés sur eux-mêmes et limite la liberté de l'individu à choisir son identité. Il s'ensuit des États nationalistes refusant la diversité culturelle et linguistique. Le fait qu'un État impose une identité culturelle unique ou principale et une langue officielle majoritaire tend à brimer les minorités culturelles et linguistiques, ce qui engendre soit la disparition de langues et de cultures, soit la création de noyaux durs explosifs, ce qui laisse prévoir une impasse pour l'avenir. Le critère du sol et du territoire est avant-gardiste par rapport au précédent. Il se base sur le droit du sol, quelle que soit l'appartenance de la personne à une religion, une langue ou une culture. L'individu est considéré comme un citoyen à part entière dans un pays et un État qui respecte toute culture, langue et dialecte, ainsi que toute idéologie non totalitaire. Dans cette société diversifiée, c'est la présence sur le sol qui est prise en considération comme critère d'identité. Les idéologies, les croyances et les personnes changent à travers l'histoire. En revanche, la terre ne change pas. Selon l'homme de lettres ivoirien Jean-Marie Adiafi, rien ne vaut la force de l'amour de l'homme pour sa terre, sa forêt, ses fleuves, ses montagnes, ses rochers, ses arbres, ses oiseaux, ses pierres. En se basant sur ce critère du sol, on peut imaginer que des pays civilisés acceptent la différence née du multiculturalisme qui fait la richesse réelle d'un pays et avancent vers une société sans discrimination. Quelle que soit l'origine, la croyance, la langue ou la culture, le citoyen est reconnu à part entière et dans sa dignité sur la terre qu'il a choisie pour vivre. Dans l'exemple de la Tunisie, on peut affirmer que chaque citoyen se considère comme tunisien et nord-africain à part entière dans sa chair et son esprit, quelle que soit son origine et sa croyance. Ainsi mes grands-parents se sentaient des Tunisiens à part entière malgré leurs origines étrangères. Contrairement à ce que croient ceux qui s'égarent dans le racisme ou le nationalisme, le lieu et la culture de ce lieu nous façonnent autant que nos propres origines. C'est le trait d'union entre les gens. La culture intègre forcément le respect et la compréhension des lieux où elle prend vie. Nous sommes, c'est vrai, attachés pour le reste de nos jours à nos souvenirs d'enfance, à notre pays natal, à l'endroit où nous avons grandi. Mais mes grands-parents s'étaient parfaitement intégrés à leur pays d'accueil parce qu'ils éprouvaient de l'amour pour ce pays. Cette identité plurielle parfois difficile à saisir n'est pas étrangère aux empreintes qui marquent nos parcours individuels. Des empreintes certes génétiques et généalogiques, mais aussi culturelles, familiales et sociales, qu'il appartient à l'individu de prendre en compte pour donner sens à sa propre histoire.
Cette identité est dans la nature de la terre. Cette spécificité est une richesse à préserver. Je crois à la puissance de la terre sur laquelle nous vivons. L'identité est ultimement liée au lieu de vie, à la culture locale, trait d'union entre les habitants. L'appartenance d'un individu ou d'un groupe à un lieu se reconnaît à son respect, son amour et sa connaissance intime de ce lieu qui lui donne son identité et dont il est fier. L'amour d'un pays, d'une ville, d'un village, d'un quartier ne se résume pas à vivre en bonne entente avec son voisin. Il exige un dévouement, un sens des responsabilités, un don de soi. En retour, la terre nous apprend qui nous sommes et ce pourquoi nous voulons vivre. Ainsi, les Phéniciens, les Romains, les Arabes, les Turcs et même les Français qui ont décidé de s'installer en Afrique du Nord et qui y vivent depuis des générations sont aujourd'hui sans l'ombre d'un doute des Nord-Africains. L'Africain qui vit depuis plusieurs générations en Europe ou en Amérique finit par devenir un Européen ou un Américain. De même, j'estime que les habitants de l'Afrique du Nord sont des Amazighs, quelles que soient leurs origines, couleurs, race, langue, religion ou doctrine, pour la simple raison qu'ils vivent depuis des siècles sur cette terre indépendante et fière. La période punique ou romaine n'a pas fait de nous des Phéniciens ni des Romains, pas plus que l'engagement dans l'islam ne fait de nous aujourd'hui des Arabes. Il ne s'agit pas d'un rejet, mais plutôt de la recherche d'une identité qui s'enracine dans cette terre, qui prend en compte à la fois la réalité du passé, celle du présent et le projet de société commun. Notre devoir est d'appréhender la vie dans sa globalité, non de développer exagérément nos particularismes. Dire que l'Afrique du Nord est arabe serait nier son histoire avant l'arrivée des Arabes. L'Afrique du Nord existait avant ceux-ci et restera après eux. Nous considérer comme Arabes reviendrait à renier l'essentiel de notre identité. À l'inverse, les Arabes installés dans le nord de l'Afrique sont-ils les mêmes que dans la péninsule arabique? Certes non. Ils se sont mélangés avec les Phéniciens, les Turcs, les Romains, les Français, bref tous ceux qui vivent sur cette terre pour former le peuple nord-africain. Logiquement, les Maghrébins, Libyens et Mauritaniens ne sont pas des Arabes mais des Nord-Africains. Bien que différents par la race, la couleur, la langue, la religion ou les croyances, ils vivent sur la même terre et respirent le même air. Nous ne rejetons pas nos origines, nous ne nions pas d'où nous venons, car les civilisations précédentes méritent le respect et la reconnaissance. Mais pensons aussi à la vie actuelle et aux générations futures qui côtoieront le monde entier sans se soucier de frontières et de limites. Dire que les Nord-Africains ne sont que des Arabes ou que des Maghrébins, ce serait nier notre histoire et tomber dans l'illusion de la fausse identité. Aujourd'hui, la majorité des habitants affichent l'unique identité arabo-musulmane par ignorance, dogmatisme religieux ou même nationalisme. Cette identité n'est qu'un mythe. C'est une discrimination injuste envers l'Amazigh qui revendique la présence plus ancienne de non-musulmans sur cette terre. Les valeurs de l'islam et de l'identité arabo-musulmane effacent notre identité locale et nous empêchent d'être fiers de notre pays, en dehors de l'islam. On nous a été arabisés et islamisés sans nous donner le choix. Or, le peuple tunisien est diversifié et varié dans ses valeurs, ses origines, ses opinions. Il veut se sentir légitime à travers le droit de son sol, sans plus éprouver de honte ni de peur. Le citoyen tunisien veut l'être à part entière, quelqu'un qui aime cette terre, son air et son âme, et sans pour autant appartenir à une majorité quelconque. Toute personne a le droit d'évoluer dans le respect des autres sans être accusée de traîtrise. Il faut faire savoir à nos peuples que nous ne devons pas tout à l'Orient. Nous ne sommes pas des Arabes, c'est clair. Beaucoup d'entre nous ne sont pas musulmans, et la majorité n'a rien à voir avec l'islam orthodoxe venu en conquérant nous occuper il y a presque 1400 ans. Tout a été fait pour nous subordonner. On nous a menti en prétendant que nous étions des barbares sans histoire, à qui les Arabes et l'islam ont apporté la civilisation. Nous avions une culture avant l'occupation islamique. Pour nous libérer, il faut savoir qui nous sommes. La première chose à faire est de renouer avec le passé amazigh que l'islam nous a fait oublier. Là se trouve notre identité. Dans le mot amazigh, homme libre, j'ai trouvé pour ma part la liberté que je recherche depuis l'enfance. C'est cette soif de liberté qui m'a tiré hors des mâchoires de l'islam, c'est-à-dire de la soumission et du suivisme. Oui, la liberté est notre identité. Les Amazighs, tout au long de l'histoire et malgré leurs différences, ont su vivre ensemble sur cette terre, sous ces cieux. Cette liberté, je l'ai vécue intensément lors de courts moments, avant l'arrivée de l'islamisme dans ma famille, après la fuite de Ben Ali, avant le retour des islamistes pour soumettre de nouveau notre pays à cet islam étranger à notre nature nord-africaine. Ces moments sont courts,
mais ils suffisent à jalonner mon chemin intérieur, le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté. Voilà 17 ans que j'ai quitté l'islam et que je me suis libéré de la tutelle islamique, et je suis toujours convaincu que la liberté de penser est l'ennemi numéro 1 de l'islam. L'islam se développe dans la censure et l'oppression dès son apparition, comme on l'a vu en Arabie, où l'islam s'est propagé comme un virus une fois interdit. Ce n'est pas un hasard si les islamistes se font passer aux yeux de tous pour des victimes et des opprimés. Ils pleurent le manque de liberté, puis une fois arrivés au pouvoir, ils sont les premiers à interdire la critique, à tuer les apostats et à refuser la discussion avec les non-musulmans. En fait, l'islamisme se dissimule derrière des principes civilisés et humanistes comme la liberté de penser, simplement pour arriver au pouvoir et interdire par la suite cette même liberté au nom de Dieu. Mohammed lui-même s'est montré tolérant et ouvert à la Mecque, puis il a changé de discours dès qu'il a pris le pouvoir à la Médina. La différence entre les versets coraniques de la Mecque et ceux de la Médina constitue la preuve que l'islam utilise le double langage pour arriver à son but. C'est d'ailleurs le propre de tout mouvement dogmatique et autoritaire d'arborer une façade tolérante et altruiste pour convaincre les masses. Il ne faut pas tomber dans le piège et croire au discours des islamistes au nom de la liberté. En réalité, l'islam ignore ce que veut dire ce mot. Cette religion ne contient aucune liberté, elle implique une soumission totale. Malheureusement, la majorité de la population islamique étant soumise et dominée par le sentiment religieux, les islamistes en profitent pour gagner le maximum de voix en jouant sur le côté émotif des musulmans. Ces derniers votent par peur d'encourir la colère d'Allah et de ne pas aller au paradis une fois morts, plutôt que pour fonder un programme politique ou économique qui réponde à leurs attentes dans la vie. Afin de faire face à cet endoctrinement déloyal, il faut créer des limites et les respecter. Cela doit passer par la légalité. Il faut des lois claires et définies pour punir la diffamation, le mensonge, l'exclusion, la violence ou l'appel à la violence verbale et physique. Qui veut interdire la liberté de penser au nom de quelque idéologie que ce soit ne doit pas trouver de place dans une société civilisée. Celui qui ne respecte pas ces règles, qu'il soit islamiste ou non, sera puni sans discrimination pour avoir transgressé la loi. C'est ainsi que la liberté s'étendra à tous. Sinon, l'islamisme continuera dans l'ombre à maintenir la masse populaire dans l'ignorance et la soumission. La liberté d'expression est un droit. Tout le monde a le droit de parler, de critiquer et d'exprimer son point de vue par la parole, les écrits, l'art ou le cinéma. Par contre, pas de liberté pour ceux qui sont contre la liberté ou qui cherchent à l'interdire au nom d'un quelconque sacré. Toute personne s'y opposant par la violence au nom de ses croyances sera punie par la loi. La censure pratiquée partout dans le monde pour maintenir les personnes et les peuples dans l'ignorance sous prétexte d'éviter tout dérapage n'est pas une solution. Interdire la parole n'empêche pas de penser et ouvre la voie de la clandestinité aux pulsions destructrices comme l'intolérance, la haine, le mensonge et la violence. Il me semble que seule la transparence totale, la confrontation des idées et le débat public peuvent ouvrir la voie à une évolution humaniste, écartant toute violence. Cela s'applique à toutes les identités que le système prétend effacer au nom de frontières artificielles, politiques, économiques ou idéologiques. La mondialisation doit reconnaître la diversité humaine. Le dogmatisme mondial doit prendre en considération les différences culturelles et génétiques, comme les Basques, les Corses, les Bretons, les Catalans, les Indiens d'Amérique, les Aborigènes, les Kurdes, les Amazighs et tout ce qui détermine une personne ou un groupe réclamant le droit d'exister. Quand un nouvel ordre mondial essaie de les effacer au nom de l'économie, de la politique ou de la religion, l'humanisme implique la reconnaissance des disparités entre les identités indépendantes. Je souhaite que ce rêve devienne réalité. Je crois en l'indépendance humaine de toute intervention divine ou force non naturelle. Je défends la liberté de conscience et d'expression dans un cadre neutre. Ce qui est différent de moi m'enrichit. Presque 50 ans de mon existence ont passé. J'ai raconté ma lutte quotidienne pour trouver ma dignité d'homme. Selon le mot de Périclès, il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Ce livre est un témoignage porté à l'attention de tous ceux qui seraient tentés de suivre la pente désastreuse du fanatisme. Un témoignage pour éviter le pire. C'est également un appel au gouvernement, acteurs politiques et simples citoyens du monde, dits libres. Le malheur rampe à nos portes sous la forme d'une vermine aux 1001 visages. J'insiste enfin sur l'importance de la lutte des femmes contre l'islam orthodoxe, qui les prive de leurs droits primordiaux. Les femmes constituent peut-être le plus solide levier contre l'islam orthodoxe et la violence.
Malheureusement, leur présence est jusque-là limitée. Il faut que partout, dans les quartiers, les villes, les villages, les associations, elles s'organisent, qu'elles luttent pour l'éducation, la paix, la dignité. Sauver l'Afrique du Nord. Le travail en Europe ne suffit pas. Le monde libre ne vivra pas en paix tant que ses frontières du Sud ne seront pas pacifiées. Il faut travailler aussi en Afrique du Nord, proche partenaire de l'Europe. La liberté de penser est un droit pour chaque peuple, groupe ou être humain, et quand le bien vient, il vient pour tout le monde. Après plus que 2 ans de discussion et d'analyse de la situation sur le net, nous avons créé avec un groupe de jeunes issus d'Afrique du Nord, et vivant de part et d'autre de la Méditerranée un mouvement pour le changement en Afrique du Nord. Nous avons commencé début 2015 à partager nos idées en nous basant sur notre identité amazigh. Après plusieurs mois de travail, nous avons publié le 15 mai 2015 une déclaration de fondation du mouvement pour le changement en Afrique du Nord, MCAN, adressée à tous les Amazighs, ou hommes libres, nord-africains, et à tous les esprits libres de par le monde. Chers nord-africains, chers hommes libres, quiconque observe les événements qui se succèdent dans les pays d'Afrique du Nord connaît la gravité de la situation et les dangers qui guettent cette zone. Il connaît aussi les instances malveillantes qui s'acharnent à déstabiliser l'autonomie, la sécurité, la liberté de ses habitants, confrontés en conséquence au malheur et au désespoir. La région nord-africaine possède un potentiel inouï par ses richesses naturelles, son climat, son positionnement stratégique, sans oublier ses paysages éblouissants. Par malheur, elle n'échappe pas aux conflits idéologiques et aux conspirations infâmes ourdies à répétition. La guerre des médias suscite aussi une rébellion et des conflits dont l'Afrique du Nord ne tire aucun profit. Un déclin culturel s'est enclenché il y a bien longtemps, causé par la soumission à des idéologies venues d'ailleurs, que ce soit d'Orient ou d'Occident. L'extrémisme et le terrorisme que cela a engendré ont favorisé l'effondrement des économies. On en arrive à un point où nos jeunes se jettent à la mer pour fuir cette cruelle réalité, ou pire encore, rejoignent les groupes terroristes extrémistes, inconscients que leurs actes vont les détruire en même temps que leur patrie. Les intellectuels supposés constituer notre élite et l'exemple à suivre se focalisent sur les conflits idéologiques occidentaux et orientaux, ce qui pose un problème de leadership dans la société et la politique nord-africaine. Cette classe cultivée oublie son devoir d'intimer à l'Afrique du Nord une orientation idéologique et scientifique qui la fasse progresser. Il en résulte des générations de diplômés ayant prouvé leur faculté de mémorisation, mais hélas absents, inaptes à contribuer au changement dans leur milieu d'origine et incapables d'évaluer la gravité de la situation au quotidien. Ils vivent sur la dépouille des colonisations passées, ce qui leur ôte l'opportunité d'ouvrir les yeux pour concevoir un avenir meilleur. Cet état de choses est la cause d'une récession intellectuelle et idéologique qui remonte au Moyen-Âge en Afrique du Nord. Pire, vu l'insatisfaction générale, l'université devient une machine à fabriquer des bombes qui explosent tôt ou tard. Ce constat alarmant, aggravé par la situation d'ignorance du reste des populations, se traduit par le déclin des droits de l'homme, la censure, l'absence des libertés et le manque d'investissement dans les compétences locales. En tant que militants, activistes, citoyens libres de l'Afrique du Nord, nous nous sommes unis pour discuter des solutions à opposer à ce déclin culturel et idéologique. Nous avons décidé le 15 mai 2015, qui correspond au 27 du mois de Tasra Temswarut, 2965 du calendrier Amazigh, d'annoncer la fondation du mouvement pour le changement nord-africain. C'est un mouvement pacifiste et indépendant qui dénonce la triste réalité que vivent nos sociétés et souhaite y remédier par tous les moyens. Ce mouvement est exclusif à l'identité nord-africaine. Il repose sur l'héritage culturel des Amazighs, ou hommes libres, et dérive d'une philosophie liée à la terre et à la civilisation de l'Afrique du Nord, selon les principes suivants. 1. L'identité nord-africaine est basée sur la terre. 2. La liberté est un droit pour tout humain sans considération d'ethnie, de religion, de sexe et de coutume. 3. La pensée est vivante, elle doit pouvoir évoluer et s'épanouir. La contraindre est un crime. 4. L'expérience humaine permet de choisir ce qui nous convient pour subvenir à nos besoins, en tenant compte des caractéristiques de l'identité nord-africaine. 5. Le respect de l'être humain est la base de tout projet ayant pour but la prospérité et le progrès de notre civilisation. En s'appuyant sur ces principes, le mouvement a mis en place des buts et des missions à accomplir. 1. Garantir la survie et la continuité de la nation nord-africaine. 2. Défendre son identité et son authenticité. 3. Défendre les libertés et les droits de l'homme contre toute forme d'abus. 4.
consolider les ressources et compétences, et soutenir la production artistique et idéologique, afin de développer une Afrique du Nord moderne et forte. 5. Adhérer aux principes de la civilité et les défendre. 6. Développer et affiner les principes et les valeurs morales de la société en combattant le racisme religieux, régional et linguistique. 7. Reconsidérer la nature des régimes politiques en Afrique du Nord et tendre à un modèle technocratique. 8. Retirer toutes sortes de frontières entre les pays nord-africains, unifier le système de douane et la devise, et mettre en place la libre circulation des personnes et des biens. 9. Rompre toute relation politique, culturelle, ethnique et idéologique avec toute région opprimant l'identité nord-africaine, et rétablir à l'échelle internationale des relations politiques basées sur l'intérêt commun et le respect mutuel. 10. Renforcer le rôle que joue l'Afrique du Nord dans les politiques régionales et internationales au sein du bassin méditerranéen. Notre mouvement réunit la volonté de changement de nombreux jeunes diplômés, qui ont endossé la responsabilité de construire le futur. Un futur basé sur la dignité de l'homme et non plus sur le caprice d'obscures entités politiques ou religieuses. Nous croyons formellement que ce futur est possible, atteignable par le changement et la critique positive, pour que le peuple nord-africain connaisse une ère nouvelle, une nouvelle étape de sa civilisation, de son existence. En évitant de reproduire les erreurs de nos ancêtres, nous vous invitons à adopter cette ligne d'action pour réhabiliter notre terre, pour construire une nation dotée d'un réel pouvoir politique et économique, qui bénéficiera d'une société moderne et influente au niveau du bassin méditerranéen et du monde. Le mouvement du changement nord-africain est déterminé à combattre les effets de la décadence et de l'arriération et à construire un avenir meilleur pour les générations nord-africaines à venir. Ce mouvement est le vôtre, c'est votre plateforme, son succès dépend de vous. Soyons une seule main pour rompre l'oppression et l'obscurantisme. Après la sortie de ce communiqué, le soutien et les encouragements reçus en Europe et en Afrique du Nord nous poussèrent en septembre, lors d'une deuxième réunion plénière du MKAN, à entamer la procédure d'enregistrement de notre mouvement. L'autorisation officielle du mouvement pour le changement de l'Afrique du Nord est survenue le 31 décembre 2015. Le 13 janvier 2016, qui correspond au nouvel an Amazi 2966, nous avons choisi comme premier axe de travail la propagation du savoir dans la communauté nord-africaine, à l'étranger comme au bled, afin de lutter contre les idéologies réactionnaires. L'objectif à court terme est de créer un espace de débat, une plateforme libre de toute discrimination raciale et extrémiste, capable de promouvoir auprès des Nord-Africains les principes et valeurs humaines, ainsi que les avancées de la connaissance. J'espère de tout cœur que chacun de nous fera ce qu'il doit pour contrer la guerre et la récession économique, que l'Afrique du Nord intégrera le monde civilisé et que nous laisserons à nos enfants un monde meilleur. Dans cette vie, le plus important n'est pas d'atteindre nos objectifs mais d'y tendre. C'est l'itinéraire que l'on trace en direction d'un but qui donne du sens à la vie, même si nous ne voyons pas forcément le résultat de nos efforts. Du moment que chacun œuvre selon ses compétences à l'objectif commun, nos enfants suivront nos traces et achèveront notre dessein. Je préviens les personnes, les groupes, les associations, les partis politiques et les gouvernements du danger de l'islam politique, dont la tyrannie qu'a subi ma famille donne un avant-goût. Je dédie ce livre et ses gains futurs au MKAN, avec l'espoir qu'une fédération nord-africaine basée sur une politique humanitaire libérera nos pays de l'ingérence islamiste et participera à la construction d'un avenir plus civilisé. Copyright Ma vie, ma Tunisie. Année de publication 2018, écrit par Massine Kevin Labidi. Tout droit réservé. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autrement, sans l'autorisation préalable écrite de l'éditeur, sauf dans les cas prévus par la loi sur les droits d'auteur. Les noms, personnages, lieux et événements décrits dans ce livre sont basés sur des événements réels et des personnes ayant existé. L'auteur a pris toutes les précautions nécessaires pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce livre. Cependant, l'éditeur et l'auteur déclinent toute responsabilité quant à toute perte ou dommage résultant de l'utilisation de ces informations. Ce livre est une œuvre de la biographie de l'auteur. Toute utilisation non autorisée de cette œuvre, y compris la reproduction, la distribution ou la transmission, peut constituer une violation des lois sur les droits d'auteur. Nous reconnaissons et respectons le droit moral de l'auteur en tant que créateur de cette œuvre.
Copyright 2023, par Massine Kevin Labidi. Titre du livre, Ma vie, ma Tunisie. Tout droit de reproduction, d'adaptation et de traduction, intégral ou partiel réservé pour tout pays. L'auteur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce livre. Note. Le livre a été écrit en arabe comme brouillon en 1987, repris et réécrit entre 1990 et 1992. Publié en français par ma sœur sous le nom Karim, mon frère, ex-intégriste et terroriste, en septembre 1997 par Flammarion, ISBN papier. 2 08 067462 5, France. Première édition. Publié en mars 2018 par Edilivre Éditions. ISBN papier. 978 2 414 19191 8, France. Deuxième édition. Révisé. Publié en 2020 par Zeynep Éditions. ISBN papier 978 9 938 39 092 6, Tunisie. Édition actuelle. Troisième édition revue et augmentée. Publié en juin 2023 en autopublication. ISBN papier 978 9 083 346 890 9, Néderlande. Découvrez Ma vie, ma Tunisie, disponible en format papier et e-book sur lulu.com et amazon.com. Sinon, suivez le livre audio sur la chaîne et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés. Pour information, le livre complet en format audio sera bientôt disponible en arabe et en anglais.